Belle amie de Guy de Maupassant. Partie 1, chapitre 1. Quand la caissière lui eut rendu la monnaie de sa pièce de 100 sous, Georges Duroy sortit du restaurant. Comme il portait beau, par nature et par pose d'ancien sous-officier, il cambra sa taille, frisa sa moustache d'un geste militaire et familier et jeta sur les dîneurs attardés un regard rapide et circulaire, un de ces regards de jolis garçons qui s'étendent comme des coups d'épervier. Les femmes avaient levé la tête vers lui, 3 petites ouvrières, une maîtresse de musique entre 2 âges, mal peignée, négligée, coiffée d'un chapeau toujours poussiéreux et vêtue d'une robe toujours de travers, et 2 bourgeoises avec leur mari, habitués de cette gargote à prix fixe. Lorsqu'il fut sur le trottoir, il demeura un instant immobile, se demandant ce qu'il allait faire. On était au 28 juin, et il lui restait juste en poche 3 francs 40 pour finir le mois. Cela représentait 2 dîners sans déjeuner ou 2 déjeuners sans dîner, au choix. Il réfléchit que les repas du matin étant de 22 sous, au lieu de 30 que coûtaient ceux du soir, il lui resterait, en se contentant des déjeuners, 1 franc 20 centimes de boni, ce qui représentait encore 2 collations au pain et au saucisson, plus 2 bocs sur le boulevard. C'était là sa grande dépense et son grand plaisir des nuits, et il se mit à descendre la rue Notre-Dame-de-Lorette. Il marchait ainsi qu'au temps où il portait l'uniforme des hussards, la poitrine bombée, les jambes un peu entr'ouvertes, comme s'il venait de descendre de cheval. Et il avançait brutalement dans la rue pleine de monde, heurtant les épaules, poussant les gens pour ne point se déranger de sa route. Il inclinait légèrement sur l'oreille son chapeau à haute forme, assez défraîchi, et battait le pavé de son talon. Il avait l'air de toujours défier quelqu'un, les passants, les maisons, la ville entière, par chic de beaux soldats tombés dans le civil. Quoique habillé d'un complet de 60 francs, il gardait une certaine élégance tapageuse, un peu commune, réelle cependant. Grand, bien fait, blond, d'un blond châtain vaguement roussi, avec une moustache retroussée qui semblait mousser sur sa lèvre des yeux bleus, clairs, troué d'une pupille toute petite, des cheveux frisés naturellement, séparés par une raie au milieu du crâne, et ressemblait bien au mauvais sujet des romans populaires. C'était une de ces soirées d'été où l'air manque dans Paris. La ville, chaude comme une étuve, paraissait suer dans la nuit étouffante. Les égouts soufflaient par leurs bouches de granit, leurs haleines empestées, et les cuisines souterraines jetaient à la rue, par leurs fenêtres basses, les miasmes infâmes des eaux de vaisselle et des vieilles sauces. Les concierges, en manches de chemise, à cheval sur des chaises de paille, fumaient la pipe sous les portes cochères, et les passants allaient d'un pas accablé, le front nu, le chapeau à la main. Quand Georges Duroy parvint au boulevard, il s'arrêta encore, indécis sur ce qu'il allait faire. Il avait envie maintenant de gagner les Champs-Élysées et l'avenue du Bois de Boulogne, pour trouver un peu d'air frais sous les arbres. Mais un désir aussi le travaillait, celui d'une rencontre amoureuse. Comment se présenterait-elle? Il n'en savait rien, mais il l'attendait depuis 3 mois, tous les jours, tous les soirs. Quelquefois, cependant, grâce à sa belle mine et à sa tournure galante, il volait, par-ci par-là, un peu d'amour, mais il espérait toujours plus et mieux. La poche vide et le sang bouillant, il s'allumait au contact des rôdeuses qui murmurent à l'angle des rues « Venez-vous chez moi, joli garçon ?» Mais il n'osait les suivre, ne les pouvant payer. Et il attendait aussi autre chose, d'autres baisers, moins vulgaires. Il aimait cependant les lieux où grouillent les filles publiques, leurs bals, leurs cafés, leurs rues. Il aimait les coudoyer, leur parler, les tutoyer, flairer leurs parfums violents, se sentir près d'elles. C'étaient des femmes, enfin, des femmes d'amour. Ne les méprisez point du mépris inné des hommes de famille.
Il tourna vers la Madeleine et suivit le flot de foule qui coulait, accablé par la chaleur. Les grands cafés, pleins de monde, débordaient sur le trottoir, étalant leur public de buveurs sous la lumière éclatante et crue de leurs devantures illuminées. Devant eux, sur de petites tables carrées ou rondes, les verres contenaient des liquides rouges, jaunes, verts, bruns, de toutes les nuances, et, dans l'intérieur des carafes, on voyait briller les gros cylindres transparents de glace qui refroidissaient la belle eau claire. Duroy avait ralenti sa marche, et l'envie de boire lui séchait la gorge. Une soif chaude, une soif de soir d'été le tenait, et il pensait à la sensation délicieuse des boissons froides coulant dans la bouche. Mais s'il buvait seulement 2 bocs dans la soirée, adieu le maigre souper du lendemain, et il les connaissait trop, les heures affamées de la fin du mois. Il se dit « Il faut que je gagne 10 heures et je prendrai mon boc à l'américain. Nom d'un chien, que j'ai soif tout de même. » Et il regardait tous ces hommes attablés et buvant, tous ces hommes qui pouvaient se désaltérer tant qu'il leur plaisait. Il allait, passant devant les cafés d'un air crâne et gaillard, et il jugeait d'un coup d'œil, à la mine, à l'habit, ce que chaque consommateur devait porter d'argent sur lui. Et une colère l'envahissait contre ces gens assis et tranquilles. En fouillant leurs poches, on trouverait de l'or, de la monnaie blanche et des sous. En moyenne, chacun devait avoir au moins 2 louis. Ils étaient bien une centaine par café. 100 fois 2 louis font 4000 francs. Il murmurait « Les cochons !» tout en se dandinant avec grâce. S'il avait pu en tenir un au coin d'une rue, dans l'ombre bien noire, il lui aurait tordu le cou, ma foi, sans scrupule, comme il faisait aux volailles des paysans, aux jours de grandes manœuvres. Et il se rappelait ces 2 années d'Afrique, la façon dont il rançonnait les Arabes dans les petits postes du Sud, et un sourire cruel et gai passa sur ses lèvres au souvenir d'une escapade qui avait coûté la vie à 3 hommes de la tribu des Ouled Alan, et qui leur avait valu, à ses camarades et à lui, 20 poules, 2 moutons et de l'or, et de quoi rire pendant 6 mois. On n'avait jamais trouvé les coupables, qu'on n'avait guère cherché d'ailleurs, l'Arabe étant un peu considéré comme la proie naturelle du soldat. À Paris, c'était autre chose. On ne pouvait pas marauder gentiment, sabre au côté et revolver au poing, loin de la justice civile, en liberté. Il se sentait au cœur tous les instincts du sous-off lâché en pays conquis. Certes, il les regrettait, ces 2 années de désert. Quel dommage de n'être pas resté là-bas. Mais voilà, il avait espéré mieux en revenant. Et maintenant, ah oui, c'était du propre, maintenant. Il faisait aller sa langue dans sa bouche avec un petit claquement, comme pour constater la sécheresse de son palais. La foule glissait autour de lui, exténuée et lente, et il pensait toujours « Tas de brutes, tous ces imbéciles-là ont des sous dans leurs gilets. » Il bousculait les gens de l'épaule et sifflotait des airs joyeux. Des messieurs heurtés se retournaient en grognant, des femmes prononçaient « En voilà un animal !» Il passa devant le vaudeville et s'arrêta en face du café américain, se demandant s'il n'allait pas prendre son boc, tant la soif le torturait. Avant de se décider, il regarda l'heure aux horloges lumineuses, au milieu de la chaussée. Il était 9h15. Il se connaissait. Dès que le verre plein de bière serait devant lui, il l'avalerait. Que ferait-il ensuite, jusqu'à 11h? Il passa. « J'irai jusqu'à la Madeleine, se dit-il, et je reviendrai tout doucement. » Comme il arrivait au coin de la place de l'Opéra, il croisa un gros jeune homme, dont il se rappela vaguement avoir vu la tête quelque part. Il se mit à le suivre, en cherchant dans ses souvenirs, et répétant à mi-voix « Au diable, ai-je connu ce particulier-là » Il fouillait dans sa pensée, sans parvenir à se le rappeler. Puis, tout d'un coup, par un singulier phénomène de mémoire,
le même homme lui apparut, moins gros, plus jeune, vêtu d'un uniforme de hussard. Il s'écria tout haut « Tiens, Forestier !» et, allongeant le pas, il alla frapper sur l'épaule du marcheur. L'autre se retourna, le regarda, puis dit « Qu'est-ce que vous me voulez, monsieur ?» Duroy se mit à rire. « Tu ne me reconnais pas ?»« Non. »« Georges Duroy, du 6e hussard. » Forestier tendit les deux mains. « Ah, mon vieux, comment vas-tu ?»« Très bien, et toi ?»« Oh, moi, pas trop. Figure-toi que j'ai une poitrine de papier mâché maintenant. Je tousse 6 mois sur 12 à la suite d'une bronchite que j'ai attrapée à Bougival, l'année de mon retour à Paris. Voici 4 ans maintenant. Tiens, tu as l'air solide pourtant. » Et Forestier, prenant le bras de son ancien camarade, lui parla de sa maladie, lui raconta les consultations, les opinions et les conseils des médecins, la difficulté de suivre leurs avis dans sa position. On lui ordonnait de passer l'hiver dans le Midi, mais le pouvait-il? Il était marié et journaliste, dans une belle situation. Je dirige la politique à la Vie française. Je fais le Sénat au Salut et de temps en temps des chroniques littéraires pour La Planète. Voilà, j'ai fait mon chemin. Duroy, surpris, le regardait. Il était bien changé, bien mûri. Il avait maintenant une allure, une tenue, un costume d'homme posé, sûr de lui, et un ventre d'homme qui dîne bien. Autrefois, il était maigre, mince et souple, étourdi, casseur d'assiettes, tapageur et toujours en train. En 3 ans, Paris en avait fait quelqu'un de tout autre, de gros et de sérieux, avec quelques cheveux blancs sur les tempes, bien qu'il n'eût pas plus de 27 ans. Forestier demanda « Où vas-tu » Duroy répondit « Nulle part, je fais un tour avant de rentrer. »« Eh bien, peux-tu m'accompagner à la Vie française, où j'ai des épreuves à corriger. Puis, nous irons prendre un bock ensemble. »« Je te suis. » Et ils se mirent à marcher en se tenant par le bras, avec cette familiarité facile qui subsiste entre compagnons d'école et entre camarades de régiment. « Qu'est-ce que tu fais à Paris ?» dit Forestier. Duroy haussa les épaules. « Je crève de faim, tout simplement. Une fois mon temps fini, j'ai voulu venir ici pour faire fortune. Ou plutôt, pour vivre à Paris. Et voilà 6 mois que je suis employé au bureau du chemin de fer du Nord, à 1500 francs par an. Rien de plus. » Forestier murmura « Pigre, ça n'est pas gras. »« Oh, je te crois. Mais comment veux-tu que je m'en tire? Je suis seul, je ne connais personne. Je ne peux me recommander de personne. Ce n'est pas la bonne volonté qui manque, mais les moyens. » Son camarade le regarda des pieds à la tête, en homme pratique qui juge un sujet, puis il prononça d'un ton convaincu « Vois-tu, mon petit, tout dépend de l'aplomb ici. Un homme un peu malin devient plus facilement ministre que chef de bureau. Il faut s'imposer et non pas demander. Mais comment diable n'as-tu pas trouvé mieux qu'une place d'employé au Nord ?» Duroy reprit « J'ai cherché partout, je n'ai rien découvert. Mais j'ai quelque chose en vue en ce moment. On m'offre d'entrer comme écuyer au manège pèlerin. Là, j'aurai au bas mot 3000 francs. » Forestier s'arrêta net. « Ne fais pas ça. C'est stupide, quand tu devrais gagner 10 000 francs. Tu te fermes l'avenir du coup. Dans ton bureau, au moins, tu es caché. Personne ne te connaît, tu peux en sortir si tu es fort et faire ton chemin. Mais une fois écuyer, c'est fini. C'est comme si tu étais maître d'hôtel dans une maison où tout Paris va dîner. Quand tu auras donné des leçons d'équitation aux hommes du monde ou à leurs fils, ils pourront plus s'accoutumer à être considérés comme leur égal. » Il se tut, réfléchit quelques secondes, puis demanda « Es-tu bachelier ?»« Non, j'ai échoué 2 fois. Ça ne fait rien, du moment que tu as poussé tes études jusqu'au bout. Et si on parle de Cicéron ou de Tibère, tu sais à peu près ce que c'est. »« Oui, à peu près. »« Bon, personne n'en sait davantage, à l'exception d'une vingtaine d'imbéciles qui ne sont pas fichus de se tirer d'affaire. Ce n'est pas difficile de passer pour fort, va. Le tout est de ne pas se faire pincer en flagrant délit d'ignorance.
On manœuvre, on esquive la difficulté, on tourne l'obstacle et on colle les autres au moyen d'un dictionnaire. Tous les hommes sont bêtes comme des oies et ignorants comme des carpes. » Il parlait en gaillard tranquille, qui connaît la vie. Il souriait en regardant passer la foule. Mais tout d'un coup, il se mit à tousser et s'arrêta pour laisser finir la quinte, puis, d'un ton découragé, « Est-ce pas assommant de ne pouvoir se débarrasser de cette bronchite? Et nous sommes en plein été. Oh, cet hiver, j'irai me guérir à Menton. Tant pis, ma foi, la santé avant tout. » Ils arrivèrent au boulevard Poissonnière, devant une grande porte vitrée, derrière laquelle un journal ouvert était collé sur ses deux faces. 3 personnes arrêtées le lisaient. Au-dessus de la porte s'étalait, comme un appel, en grandes lettres de feu dessinées par des flammes de gaz, la vie française. Et les promeneurs, passant brusquement dans la clarté que jetaient ces 3 mots éclatants, apparaissaient tout à coup en pleine lumière, visibles, clairs et nets comme au milieu du jour, puis rentraient aussitôt dans l'ombre. Forestier poussa cette porte. « Entre, dit-il. » Duroy entra, monta un escalier luxueux et sale que toute la rue voyait, parvint dans une antichambre dont les 2 garçons de bureau saluèrent son camarade, puis s'arrêta dans une sorte de salon d'attente, poussiéreux et fripé, tendu de faux velours d'un vert pisseux, criblé de taches et rongé par endroits comme si des souris l'eussent grignoté. « Assieds-toi, dit Forestier, je reviens dans 5 minutes. » Et il disparut par une des 3 sorties qui donnaient dans ce cabinet. Une odeur étrange, particulière, inexprimable, l'odeur des salles de rédaction flottait dans ce lieu. Duroy demeurait immobile, un peu intimidé, surpris surtout. De temps en temps, des hommes passaient devant lui en courant, entraient par une porte et partis par l'autre avant qu'il eût le temps de les regarder. C'étaient tantôt des jeunes gens, très jeunes, l'air affairé et tenant à la main une feuille de papier qui palpitait au vent de leur course, tantôt des ouvriers compositeurs dont la blouse de toile tachée d'encre laissait voir un col de chemise bien blanc et un pantalon de drap pareil à celui des gens du monde. Et ils portaient avec précaution des bandes de papier imprimées, des épreuves fraîches, tout humides. Quelquefois, un petit monsieur entrait, vêtu avec une élégance trop apparente, la taille trop serrée dans la redingote, la jambe trop moulée sous l'étoffe, le pied étreint dans un soulier trop pointu, quelques reporters mondains apportant les échos de la soirée. D'autres encore arrivaient, graves, importants, coiffés de hauts chapeaux à bords plats, comme si cette forme les eût distingués du reste des hommes. Forestier reparut, tenant par le bras un grand garçon, maigre, de 30 à 40 ans, en habit noir et en cravate blanche, très brun, la moustache roulée en pointes aiguës, et qui avait l'air insolent et content de lui. Forestier lui dit « Adieu, cher maître ». L'autre lui serra la main « Au revoir, mon cher ». Et il descendit l'escalier en sifflotant, la canne sous le bras. Duroy demanda « Qui est-ce » ? « C'est Jacques Rival, tu sais, le fameux chroniqueur, le duelliste. Il vient de corriger ses épreuves. Garin, Montel et lui sont les 3 premiers chroniqueurs d'esprit et d'actualité que nous ayons à Paris. Il gagne ici 30 000 francs par an pour 2 articles par semaine. » Et comme ils s'en allaient, ils rencontrèrent un petit homme à longs cheveux, gros, d'aspect malpropre, qui montait les marches en soufflant. Forestier salua très bas. « Norbert de Varenne, dit-il, le poète, l'auteur des Soleils morts, encore un homme dans les grands prix. Chaque conte qu'il nous donne coûte 300 francs, et les plus longs n'ont pas 200 lignes. Mais entrons au napolitain, je commence à crever de soif. » Dès qu'ils furent assis devant la table du café, Forestier cria « De bock !» et il avala le sien d'un seul trait, tandis que Duroy buvait la bière à lente gorgée, la savourant et la dégustant comme une chose précieuse et rare. Son compagnon se taisait, semblait réfléchir, puis tout à coup « Pourquoi n'essayerais-tu pas du journalisme ?» L'autre, surpris, le regarda, puis il dit « Mais c'est que je n'ai jamais rien écrit. »« Bof, on essaye, on commence. Moi, je pourrais t'employer à aller me chercher des renseignements,
à faire des démarches et des visites. Tu aurais au début 250 francs par mois et tes voitures payées. Veux-tu que j'en parle au directeur? Mais certainement que je veux bien. Alors, fais une chose. Viens dîner chez moi demain. J'ai 5 ou 6 personnes seulement. Le patron, M. Walter, sa femme, Jacques Rival et Norbert de Varenne, que tu viens de voir, plus une amie de Madame Forestier. Est-ce entendu? Duroy hésitait, rougissant, perplexe. Il murmura enfin « C'est que je n'ai pas de tenue convenable ?» Forestier fut stupéfait. « Tu n'as pas d'habit? Bigre! En voilà une chose indispensable, pourtant. À Paris, vois-tu, il vaudrait mieux n'avoir pas de lit que pas d'habit. » Puis, tout à coup, fouillant dans la poche de son gilet, il en tira une pincée d'or, prit 2 louis, les posa devant son ancien camarade et, d'un ton cordial et familier, « Tu me rendras ça quand tu pourras. Loue ou achète au mois, en donnant un acompte, les vêtements qu'il te faut. Enfin, arrange-toi, mais viens dîner à la maison demain, 7h30, 17 rue Fontaine. » Duroy, troublé, ramassait l'argent en balbutiant « Tu es trop aimable, je te remercie bien. Sois certain que je n'oublierai pas. » L'autre l'interrompit. « Allons, c'est bon. Encore un boc, n'est-ce pas ?» Et il cria « Garçon, 2 bocs. » Puis, quand ils les eurent bu, le journaliste demanda « Veux-tu flâner un peu, pendant 1 heure ?» Mais certainement, et ils se remirent en marche vers la Madeleine. « Qu'est-ce que nous ferions bien ?» demanda Forestier. « On prétend qu'à Paris, un flâneur peut toujours s'occuper. Ça n'est pas vrai. Moi, quand je veux flâner le soir, je ne sais jamais où aller. Un tour au bois n'est amusant qu'avec une femme, et on n'en a pas toujours une sous la main. Les cafés-concerts peuvent distraire mon pharmacien et son épouse, mais pas moi. Alors, quoi faire? Rien. Il devrait y avoir ici un jardin d'été, comme le parc Monceau, ouvert la nuit, où on entendrait de la très bonne musique, en buvant des choses fraîches sous les arbres. Ce ne serait pas un lieu de plaisir, mais un lieu de flâne, et on payerait cher pour entrer, afin d'attirer les jolies dames. On pourrait marcher dans les allées bien sablées, éclairées à la lumière électrique, et s'asseoir quand on voudrait, pour écouter la musique, de près ou de loin. Nous avons eu à peu près ça autrefois chez Musard, mais avec un goût de bastringue et trop d'air de danse. Pas assez d'étendue, pas assez d'ombre, pas assez de sombre. Faudrait un très beau jardin, très vaste. Ce serait charmant. Où veux-tu aller? Duroy, perplexe, ne savait que dire. Enfin, il se décida. « Je ne connais pas les Folies Bergères. J'y ferai volontiers un tour. » Son compagnon s'écria « Les Folies Bergères, bigre! Nous y cuillerons comme dans une rôtissoire. Enfin, soit, c'est toujours drôle. » Et ils pivotèrent sur leurs talons pour gagner la rue du Faubourg Montmartre. La façade illuminée de l'établissement jetait une grande lueur dans les 4 rues qui se joignent devant elle. Une file de fiacres attendait la sortie. Forestier entrait, Duroy l'arrêta. « Nous oublions de passer au guichet ?» L'autre répondit d'un ton important. « Avec moi, on ne paye pas. » Quand il s'approcha du contrôle, les 3 contrôleurs le saluèrent. Celui du milieu lui tendit la main. Le journaliste demanda « Avez-vous une bonne loge ?»« Mais certainement, monsieur Forestier. » Il prit le coupon qu'on lui tendait, poussa la porte matelassée à battants garnis de cuir, et ils se trouvèrent dans la salle. Une vapeur de tabac voilait un peu, comme un très fin brouillard, les parties lointaines, la scène et l'autre côté du théâtre, et s'élevant sans cesse, en minces filets blanchâtres, de tous les cigares et de toutes les cigarettes que fumaient tous ces gens, cette brume légère montait toujours, s'accumulait au plafond et formait, sous le large dôme autour du lustre, au-dessus de la galerie du premier, chargée de spectateurs, un ciel ennuagé de fumée. Dans le vaste corridor d'entrée qui mène à la promenade circulaire, où rôde la tribu parée des filles, mêlée à la foule sombre des hommes,
un groupe de femmes attendait les arrivants, devant un des 3 comptoirs où trônaient, fardés et défraîchis, 3 marchandes de boissons et d'amour. Les hautes glaces, derrière elles, reflétaient leur dos et les visages des passants. Forestier ouvrait les groupes, avançait vite en homme qui a droit à la considération, et s'approcha d'une ouvreuse. « La loge 17, dit-il. Par ici, monsieur. » Et on les enferma dans une petite boîte en bois, découverte, tapissée de rouge, et qui contenait 4 chaises de même couleur, si rapprochées qu'on pouvait à peine se glisser entre elles. Les 2 amis s'assirent, et à droite comme à gauche, suivant une longue ligne arrondie, aboutissant à la scène par les 2 bouts, une suite de cases semblables contenait des gens assis également et dont on ne voyait que la tête et la poitrine. Sur la scène, 3 jeunes hommes en maillot collant, un grand, un moyen, un petit, faisaient tour à tour des exercices sur un trapèze. Le grand s'avançait d'abord, à pas courts et rapides, en souriant, et saluait avec un mouvement de la main, comme pour envoyer un baiser. On voyait, sous le maillot, se dessiner les muscles des bras et des jambes. Il gonflait sa poitrine pour dissimuler son estomac trop saillant, et sa figure semblait celle d'un garçon coiffeur, car une raie soignée ouvrait sa chevelure en 2 parties égales, juste au milieu du crâne. Il atteignait le trapèze d'un bond gracieux, et, pendu par les mains, tournait autour comme une roue lancée, ou bien, les bras roides, le corps droit, il se tenait immobile, couché horizontalement dans le vide, attaché seulement à la barre fixe par la force des poignets. Puis il sautait à terre, saluait de nouveau en souriant sous les applaudissements de l'orchestre et allait se coller contre le décor, en montrant bien, à chaque pas, la musculature de sa jambe. Le second, moins haut, plus trapu, s'avançait à son tour et répétait le même exercice que le dernier recommençait encore, au milieu de la faveur plus marquée du public. Mais Duroy ne s'occupait guère du spectacle, et, la tête tournée, il regardait sans cesse derrière lui le grand promenoir, plein d'hommes et de prostituées. Forestier lui dit « Remarquez donc l'orchestre, rien que des bourgeois avec leurs femmes et leurs enfants, de bonnes têtes stupides qui viennent pour voir. Aux loges, des boulevardiers, quelques artistes, quelques filles de demi-choix, et derrière nous, le plus drôle de mélange qui soit dans Paris. Quels sont ces hommes? Observe-les. Il y a de tout, de toutes les professions et de toutes les castes, mais la crapule domine. Voici des employés de banque, de magasins, de ministères, des reporters, des souteneurs, des officiers en bourgeois, des gommeuses en habits, qui viennent de dîner au cabaret et qui sortent de l'opéra avant d'entrer aux Italiens, et puis encore tout un monde d'hommes suspects qui défient l'analyse. Quant aux femmes, rien qu'une marque, la soupeuse de l'Américain, la fille à 1 ou 2 louis qui guette l'étranger de 5 louis et prévient ses habitués quand elle est libre. On les connaît toutes depuis 10 ans, on les voit tous les soirs, toute l'année, aux mêmes endroits, sauf quand elles font une station hygiénique à Saint-Lazare ou à l'Oursine. Duroy n'écoutait plus. Une de ces femmes, s'étant accoudée à l'horloge, le regardait. C'était une grosse brune, à la chair blanchie par la pâte, à l'œil noir, allongé, souligné par le crayon, encadré sous des sourcils énormes et factices. Sa poitrine, trop forte, tendait la soie sombre de sa robe, et ses lèvres peintes, rouges comme une plaie, lui donnaient quelque chose de bestial, d'ardent, d'outré, mais qui allumait le désir, cependant. Elle appela, d'un signe de tête, une de ses amies qui passait, une blonde aux cheveux rouges, grasse aussi, et elle lui dit, d'une voix assez forte pour être entendue, « Tiens, v'là un joli garçon. S'il veut de moi pour 10 louis, je ne dirai pas non. » Forestier se retourna et, souriant, il tapa sur la cuisse de Duroy. « C'est pour toi, ça. Tu as du succès, mon cher. Mes compliments. » L'ancien sous-off avait rougi, et il tâtait, d'un mouvement machinal du doigt, les 2 pièces d'or
dans la poche de son gilet. Le rideau s'était baissé, l'orchestre maintenant jouait une valse. Duroy dit « Si nous faisions un tour dans la galerie ?»« Comme tu voudras. » Ils sortirent et furent aussitôt entraînés dans le courant des promeneurs. Pressés, poussés, serrés, ballottés, ils allaient, ayant devant les yeux un peuple de chapeaux. Et les filles, deux par deux, passaient dans cette foule d'hommes, la traversaient avec facilité, glissaient entre les coudes, entre les poitrines, entre les dos, comme si elles eussent été bien chez elles, bien à l'aise, à la façon des poissons dans l'eau, au milieu de ce flot de mâles. Duroy, ravi, se laissait aller, buvait avec ivresse, l'air vicié par le tabac, par l'odeur humaine et les parfums des drôlesses. Mais Forestier suait, soufflait, toussait. « Allons au jardin, dit-il. » Et, tournant à gauche, ils pénétrèrent dans une espèce de jardin couvert, que deux grandes fontaines de mauvais goût rafraîchissaient. Sous des ifs et des tuyas en caisse, des hommes et des femmes buvaient sur des tables de zinc. « Encore un boc ?» demanda Forestier. « Oui, volontiers. » Ils s'assirent en regardant passer le public. De temps en temps, une rôdeuse s'arrêtait, puis demandait, avec un sourire banal, « M'offrez-vous quelque chose, monsieur ?» Et comme Forestier répondait, « Un verre d'eau à la fontaine ?» Elle s'éloignait en murmurant, « Va donc, mufle !» Mais la grosse brune, qui s'était appuyée tout à l'heure derrière la loge des deux camarades, reparut, marchant arrogamment, le bras passé sous celui de la grosse blonde. Cela faisait vraiment une belle paire de femmes, bien assorties. Elle sourit en apercevant Duroy, comme si leurs yeux se fussent dit déjà des choses intimes et secrètes. Et, prenant une chaise, elle s'assit tranquillement en face de lui et fit asseoir son ami. Puis elle commanda d'une voix claire, « Garçon, 2 grenadines. » Forestier, surpris, prononça, « Tu ne te gênes pas, toi ?» Elle répondit, « C'est ton ami qui me séduit. C'est vraiment un joli garçon. Je crois qu'il me ferait faire des folies. » Duroy, intimidé, ne trouvait rien à dire. Il retroussait sa moustache frisée en souriant, d'une façon niaise. Le garçon apporta les sirops que les femmes burent d'un seul trait, puis elles se levèrent, et la brune, avec un petit salut amical de la tête et un léger coup d'éventail sur le bras, dit à Duroy, « Merci, mon chat. Tu n'as pas la parole facile. » Et elles partirent en balançant leur croupe. Alors Forestier se mit à rire. « Dis donc, mon vieux, c'était que tu as vraiment du succès auprès des femmes. Faut soigner ça, ça peut te mener loin. » Il se tut une seconde, puis reprit, avec ce ton rêveur des gens qui pensent tout haut, « C'est encore par elle qu'on arrive le plus vite. » Et comme Duroy souriait toujours, sans répondre, il demanda, « Est-ce que tu restes encore? Moi je vais rentrer, j'en ai assez. » L'autre murmura, « Oui, je reste encore un peu. » « Il n'est pas tard. » Forestier se leva. « Eh bien, adieu alors. À demain. N'oublie pas, 17 rue Fontaine, 7h30. »« C'est entendu. À demain. Merci. » Ils se serrèrent la main et le journaliste s'éloigna. Dès qu'il eut disparu, Duroy se sentit libre, et de nouveau il tâta joyeusement les 2 pièces d'or dans sa poche. Puis, se levant, il se mit à parcourir la foule qu'il fouillait de l'œil. Il les aperçut bientôt, les 2 femmes, la blonde et la brune, qui voyageaient toujours de leur allure fière de mendiantes à travers la cohue des hommes. Il alla droit sur elles, et quand il fut tout près, il n'osa plus. La brune lui dit « As-tu retrouvé ta langue ?» Il balbutia « Parbleu !» sans parvenir à prononcer autre chose que cette parole. Ils restaient debout, tous les 3, arrêtés, arrêtant le mouvement du promenoir, formant un remous autour d'eux. Alors tout à coup, elle demanda « Viens-tu chez moi ?» Et lui, frémissant de convoitise, répondit brutalement « Oui, mais je n'ai qu'un louis dans ma poche. »
Elle sourit avec indifférence. « Ça ne fait rien. » Et elle prit son bras en signe de possession. Comme il sortait, il songeait qu'avec les autres 20 francs, il pourrait facilement se procurer en location un costume de soirée pour le lendemain. Chapitre 2. Monsieur Forestier, s'il vous plaît, au 3e, la porte à gauche. Le concierge avait répondu cela d'une voix aimable, où apparaissait une considération pour son locataire. Et Georges Duroy monta l'escalier. Il était un peu gêné, intimidé, mal à l'aise. Il portait un habit pour la première fois de sa vie, et l'ensemble de sa toilette l'inquiétait. Il la sentait défectueuse en tout, par les bottines non vernies, mais assez fines cependant, car il avait la coquetterie du pied, par la chemise de 4 francs 50, achetée le matin même au Louvre, et dont le plastron trop mince se cassait déjà. Ses autres chemises, celles de tous les jours, ayant des avaries plus ou moins graves, il n'avait pu utiliser même la moins abîmée. Son pantalon, un peu trop large, dessinait mal la jambe, semblait s'enrouler autour du mollet, avait cette apparence fripée que prennent les vêtements d'occasion sur les membres qu'ils recouvrent par aventure. Seul l'habit n'allait pas mal, s'étant trouvé à peu près juste pour la taille. Il montait lentement les marches, le cœur battant, l'esprit anxieux, harcelé surtout par la crainte d'être ridicule. Et soudain, il aperçut en face de lui un monsieur en grande toilette qui le regardait. Ils se trouvaient si près l'un de l'autre que Duroy fit un mouvement en arrière, puis il demeura stupéfait. C'était lui-même, reflété par une haute glace en pied qui formait sur le palier du premier une longue perspective de galerie. Un élan de joie le fit tressaillir tant il se jugea mieux qu'il n'aurait cru. N'ayant chez lui que son petit miroir à barbe, il n'avait pu se contempler entièrement, et comme il n'y voyait que fort mal les diverses parties de sa toilette improvisée, il s'exagérait les imperfections, s'affolait à l'idée d'être grotesque. Mais voilà qu'en s'apercevant brusquement dans la glace, il ne s'était même pas reconnu. Il s'était pris pour un autre, pour un homme du monde, qu'il avait trouvé fort bien, fort chic, au premier coup d'œil. Et maintenant, en se regardant avec soin, il reconnaissait que, vraiment, l'ensemble était satisfaisant. Alors, il s'étudia, comme font les acteurs pour apprendre leur rôle. Il se sourit, se tendit la main, fit des gestes, exprima des sentiments, l'étonnement, le plaisir, l'approbation, et il chercha les degrés du sourire et les intentions de l'œil pour se montrer galant auprès des dames, leur faire comprendre qu'on les admire et qu'on les désire. Une porte s'ouvrit dans l'escalier. Il eut peur d'être surpris, et il se mit à monter fort vite, avec la crainte d'avoir été vu, minaudant ainsi par quelque invité de son ami. En arrivant au second étage, il aperçut une autre glace, et il ralentit sa marche pour se regarder passer. Sa tournure lui parut vraiment élégante, il marchait bien, et une confiance immodérée en lui-même emplit son âme. Certes, il réussirait avec cette figure-là, et son désir d'arriver, et la résolution qu'il se connaissait, et l'indépendance de son esprit. Il avait envie de courir, de sauter, en gravissant le dernier étage. Il s'arrêta devant la 3e glace, frisa sa moustache d'un mouvement qui lui était familier, ôta son chapeau pour rajuster sa chevelure, et murmura à mi-voix, comme il faisait souvent, « Voilà une excellente invention !» Puis, tendant la main vers le timbre, il sonna. La porte s'ouvrit presque aussitôt, et il se trouva en présence d'un valet en habit noir, grave, rasé, si parfait de tenue que Duroy se troubla de nouveau, sans comprendre d'où lui venait cette vague émotion.
d'une inconsciente comparaison peut-être entre la coupe de leurs vêtements. Ce laquais, qui avait des souliers vernis, demanda, en prenant le pardessus que Duroy tenait sur son bras, par peur de montrer les taches, « Qui dois-je annoncer ?» Et il jeta le nom derrière une portière soulevée, dans un salon où il fallait entrer. Mais Duroy, tout à coup, perdant son aplomb, se sentit perclus de crainte, haletant. Il allait faire son premier pas dans l'existence attendue, rêvée. Il s'avança pourtant. Une jeune femme, blonde, était debout, qui l'attendait, toute seule, dans une grande pièce bien éclairée et pleine d'arbustes, comme une serre. Il s'arrêta net, tout à fait déconcerté. Quelle était cette dame qui souriait? Puis il se souvint que Forestier était marié, et la pensée que cette jolie blonde élégante devait être la femme de son ami acheva de l'effarer. Il balbutia « Madame, je suis… » Elle lui tendit la main. « Je le sais, monsieur. Charles m'a raconté votre rencontre d'hier soir. Je suis très heureuse qu'il ait eu la bonne inspiration de vous prier de dîner avec nous aujourd'hui. » Il rougit jusqu'aux oreilles, ne sachant plus que dire, et il se sentait examiné, inspecté des pieds à la tête, pesé, jugé. Il avait envie de s'excuser, d'inventer une raison pour expliquer les négligences de sa toilette, mais il ne trouva rien et n'osa pas toucher à ce sujet difficile. Il s'assit sur un fauteuil qu'elle lui désignait, et quand il sentit plier sous lui le velours élastique et doux du siège, quand il se sentit enfoncé, appuyé, étreint par ce meuble caressant dont le dossier et les bras capitonnés le soutenaient délicatement, il lui sembla qu'il entrait dans une vie nouvelle et charmante, qu'il prenait possession de quelque chose de délicieux, qu'il devenait quelqu'un, qu'il était sauvé. Et il regarda Madame Forestier, dont les yeux ne l'avaient point quitté. Elle était vêtue d'une robe de cachemire bleu pâle qui dessinait bien sa taille souple et sa poitrine grasse. La chair des bras et de la gorge sortait d'une mousse de dentelle blanche dont étaient garnis le corsage et les courtes manches, et les cheveux relevés au sommet de la tête, frisant un peu sur la nuque, faisaient un léger nuage de duvet blond au-dessus du cou. Duroy se rassurait sous son regard, qui lui rappelait, sans qu'il sût pourquoi, celui de la fille rencontrée la veille aux Folies Bergères. Elle avait les yeux gris, d'un gris azuré qui rendait étrange l'expression, le nez mince, les lèvres fortes, le menton un peu charnu, une figure irrégulière et séduisante, pleine de gentillesse et de malice. C'était un de ces visages de femme dont chaque ligne révèle une grâce particulière, semble avoir une signification, dont chaque mouvement paraît dire ou cacher quelque chose. Après un court silence, elle lui demanda « Vous êtes depuis longtemps à Paris ?» Il répondit, en reprenant peu à peu possession de lui, « Depuis quelques mois seulement, madame. J'ai un emploi dans les chemins de fer. Mais Forestier m'a laissé espérer que je pourrais, grâce à lui, pénétrer dans le journalisme. » Elle eut un sourire plus visible, plus bienveillant, et elle murmura, en baissant la voix, « Je sais. » Le timbre avait tinté de nouveau. Le valet annonça, « Madame de Marelle. » C'était une petite brune, de celles qu'on appelle des brunettes. Elle entra d'une allure alerte. Elle semblait dessinée, moulée des pieds à la tête, dans une robe sombre, toute simple. Seule une rose rouge, piquée dans ses cheveux noirs, attirait l'œil violemment, semblait marquer sa physionomie, accentuer son caractère spécial, lui donner la note vive et brusque qu'il fallait. Une fillette en robe courte la suivait. Madame Forestier s'élança. « Bonjour, Clotilde. »« Bonjour, Madeleine. » Elles s'embrassèrent, puis l'enfant tendit son front avec une assurance de grande personne en prononçant « Bonjour, cousine. » Madame Forestier la baisa, puis fit les présentations.
Monsieur Georges Duroy, un bon camarade de Charles, Madame de Marelle, mon amie, un peu ma parente. » Elle ajouta: « Vous savez, nous sommes ici sans cérémonie, sans façon et sans pose. C'est entendu, n'est-ce pas ?» Le jeune homme s'inclina, mais la porte s'ouvrit de nouveau, et un petit gros monsieur, court et rond, parut, donnant le bras à une grande et belle femme, plus haute que lui, beaucoup plus jeune, de manière distinguée et d'allure grave. C'était M. Walter, député, financier, homme d'argent et d'affaires, juif et méridional, directeur de la vie française, et sa femme, née Basile Ravalot, fille du banquier de ce nom. Puis parurent, coup sur coup, Jacques Rival, très élégant, et Norbert de Varenne, dont le col d'habit luisait, un peu ciré par le frottement des longs cheveux qui tombaient jusqu'aux épaules, et semaient dessus quelques grains de poussière blanche. Sa cravate mal nouée ne semblait pas à sa première sortie. Il s'avança avec des grâces de vieux beau, et, prenant la main de madame Forestier, mit un baiser sur son poignet. Dans le mouvement qu'il fit en se baissant, sa longue chevelure se répandit comme de l'eau sur le bras nu de la jeune femme, et Forestier entra à son tour en s'excusant d'être en retard. Mais il avait été retenu au journal par l'affaire Morel. Monsieur Morel, député radical, venait d'adresser une question au ministère sur une demande de crédit relative à la colonisation de l'Algérie. Le domestique cria « Madame est servie !» et on passa dans la salle à manger. Duroy se trouvait placé entre Madame de Marelle et sa fille. Il se sentait de nouveau gêné, ayant peur de commettre quelque erreur dans le maniement conventionnel de la fourchette, de la cuillère ou des verres. Il y en avait 4, dont un légèrement teinté de bleu. Que pouvait-on boire dans celui-là? On ne dit rien pendant qu'on mangeait le potage, puis Norbert de Varenne demanda « Avez-vous lu ce procès Gautier? Quelle drôle de chose !» Et on discuta sur ce cas d'adultère compliqué de chantage. On n'en parlait point comme on parle au sein des familles, des événements racontés dans les feuilles publiques, mais comme on parle d'une maladie entre médecins ou de légumes entre fruitiers. On ne s'indignait pas, on ne s'étonnait pas des faits, on cherchait les causes profondes, secrètes, avec une curiosité professionnelle et une indifférence absolue pour le crime lui-même. On tâchait d'expliquer nettement les origines des actions, de déterminer tous les phénomènes cérébraux dont était né le drame, résultat scientifique d'un état d'esprit particulier. Les femmes aussi se passionnaient à cette poursuite, à ce travail. Et d'autres événements récents furent examinés, commentés, tournés sous toutes leurs faces, pesés à leur valeur, avec ce coup d'œil pratique et cette manière de voir spéciale des marchands de nouvelles, des débitants de comédie humaine à la ligne, comme on examine, comme on retourne et comme on pèse chez les commerçants les objets qu'on va livrer au public. Puis il fut question d'un duel, et Jacques Rival prit la parole. Cela lui appartenait. Personne autre pouvait traiter cette affaire. Duroy n'osait point placer un mot. Il regardait parfois sa voisine, dont la gorge ronde le séduisait. Un diamant, tenu par un fil d'or, pendait au bas de l'oreille, comme une goutte d'eau qui aurait glissé sur la chair. De temps en temps, elle faisait une remarque qui éveillait toujours un sourire sur les lèvres. Elle avait un esprit drôle, gentil, inattendu, un esprit de gamine expérimentée qui voit les choses avec insouciance et les juge avec un scepticisme léger et bienveillant. Duroy cherchait en vain quelques compliments à lui faire, et ne trouvant rien, il s'occupait de sa fille, lui versait à boire, lui tenait ses plats, la servait. L'enfant, plus sévère que sa mère, remerciait avec une voix grave, faisait de courts saluts de la tête. « Vous êtes bien aimable, monsieur ?» Et elle écoutait les grandes personnes d'un petit air réfléchi. Le dîner était fort bon.
et chacun s'extasiait. M. Walter mangeait comme un ogre, ne parlait presque pas et considérait d'un regard oblique, glissé sous ses lunettes, les mets qu'on lui présentait. Norbert de Varenne lui tenait tête et laissait tomber parfois des gouttes de sauce sur son plastron de chemise. Forestier, souriant et sérieux, surveillait, échangeait avec sa femme des regards d'intelligence, à la façon de compères accomplissant ensemble une besogne difficile et qui marche à souhait. Les visages devenaient rouges, les voix s'enflaient. De moment en moment, le domestique murmurait à l'oreille des convives « Corton, Château-la-Rose ». Duroy avait trouvé le corton de son goût, et il laissait chaque fois emplir son verre. Une gaieté délicieuse entrait en lui, une gaieté chaude qui lui montait du ventre à la tête, lui courait dans les membres, le pénétrait tout entier. Il se sentait envahi par un bien-être complet, un bien-être de vie et de pensée, de corps et d'âme. Et une envie de parler lui venait, de se faire remarquer, d'être écouté, apprécié, comme ces hommes dont on savourait les moindres expressions. Mais la causerie qui allait sans cesse, accrochant les idées les unes aux autres, sautant d'un sujet à l'autre sur un mot, un rien, après avoir fait le tour des événements du jour et avoir effleuré, en passant, 1000 questions, revint à la grande interpellation de M. Morel sur la colonisation de l'Algérie. M. Walter, entre deux services, fit quelques plaisanteries, car il avait l'esprit sceptique et gras. Forestier raconta son article du lendemain. Jacques Ribal réclama un gouvernement militaire avec des concessions de terre accordées à tous les officiers après 30 années de service colonial. « De cette façon, disait-il, vous créerez une société énergique, ayant appris depuis longtemps à connaître et aimer le pays, sachant sa langue et au courant de toutes ces graves questions locales auxquelles se heurtent infailliblement les nouveaux venus. » Norbert de Varenne l'interrompit. « Oui, ils sauront tout, excepté l'agriculture. Ils parleront l'arabe, mais ils ignoreront comment on repique des betteraves et comment on sème du blé. Mais ils seront même forts en escrime, mais très faibles sur les engrais. Il faudrait au contraire ouvrir largement ce pays neuf à tout le monde. Les hommes intelligents s'y feront une place, les autres succomberont. C'est la loi sociale. » Un léger silence suivit. On souriait. Georges Duroy ouvrit la bouche et prononça, surpris par le son de sa voix, comme s'il ne s'était jamais entendu parler, « Ce qui manque le plus là-bas, c'est la bonne terre. Les propriétés vraiment fertiles coûtent aussi cher qu'en France et sont achetées comme placement de fonds par des Parisiens très riches. Les vrais colons, les pauvres, ceux qui s'exilent faute de pain, sont rejetés dans le désert où il ne pousse rien par manque d'eau. » Tout le monde le regardait et se sentit rougir. M. Walter demanda « Vous connaissez l'Algérie, monsieur ?» Il répondit « Ah oui, monsieur, j'y suis resté 28 mois et j'ai séjourné dans les 3 provinces. » Et brusquement, oubliant la question Morel, Norbert de Varenne l'interrogea sur un détail de mœurs qu'il tenait d'un officier. Il s'agissait du Mzab, cette étrange petite république arabe née au milieu du Sahara, dans la partie la plus desséchée de cette région brûlante. Duroy avait visité 2 fois le Mzab. Il raconta les mœurs de ce singulier pays où les gouttes d'eau ont la valeur de l'or, où chaque habitant est tenu à tous les services publics, où la probité commerciale est poussée plus loin que chez les peuples civilisés. Il parla avec une certaine verve hâbleuse, excité par le vin et par le désir de plaire. Il raconta des anecdotes de régiment, des traits de la vie arabe, des aventures de guerre. Il trouva même quelques mots colorés pour exprimer ces contrées jaunes et nues, interminablement désolées sous la flamme dévorante du soleil. Toutes les femmes avaient les yeux sur lui. Madame Walter murmura de sa voix lente
vous feriez, avec vos souvenirs, une charmante série d'articles. » Alors, Walter considéra le jeune homme par-dessus le verre de ses lunettes, comme il faisait pour bien voir les visages. Il regardait les plats par-dessous. Forestier saisit le moment. « Mon cher patron, je vous ai parlé tantôt de M. Georges Duroy, en vous demandant de me l'adjoindre pour le service des informations politiques. Depuis que Marambeau nous a quittés, je n'ai personne pour aller prendre les renseignements urgents et confidentiels, et le journal en souffre. » Le père Walter devint sérieux et releva tout à fait ses lunettes pour regarder Duroy bien en face. Puis il dit « Il est certain que M. Duroy a un esprit original. S'il veut bien venir causer avec moi demain à 3 heures, nous arrangerons ça. » Puis, après un silence, et se tournant tout à fait vers le jeune homme, « Mais faites-nous tout de suite une petite série fantaisiste sur l'Algérie. Vous raconterez vos souvenirs, et vous mêlerez à ça la question de la colonisation, comme tout à l'heure. C'est d'actualité, tout à fait d'actualité, et je suis sûr que ça plaira beaucoup à nos lecteurs. Mais dépêchez-vous, il me faut le premier article pour demain ou après-demain, pendant qu'on discute à la chambre, afin d'amorcer le public. » Madame Walter ajouta, avec cette grâce sérieuse qu'elle mettait en tout et qui donnait un air de faveur à ses paroles, « Et vous avez un titre charmant. Souvenir d'un chasseur d'Afrique, n'est-ce pas, monsieur Norbert ?» Le vieux poète, arrivé trop tard à la renommée, détestait et redoutait les nouveaux venus. Il les répondit d'un air sec. « Oui, excellent, à condition que la suite soit dans la note, car c'est là la grande difficulté, la note juste, ce qu'en musique on appelle le ton. » Madame Forestier couvrait Duroy d'un regard protecteur et souriant, d'un regard de connaisseur qui semblait dire « Toi, tu arriveras. » Madame de Marelle s'était, à plusieurs reprises, tournée vers lui, et le diamant de son oreille tremblait sans cesse, comme si la fine goutte d'eau allait se détacher et tomber. La petite fille demeurait immobile et grave, la tête baissée sur son assiette. Mais le domestique faisait le tour de la table, versant dans les verres bleus du vin de Johannisberg, et Forestier portait un toast en saluant M. Walter. « À la longue prospérité de la vie française !» Tout le monde s'inclina vers le patron, qui souriait, et Duroy, gris de triomphe, but d'un trait. Il aurait vidé de même une barrique entière, lui semblait-il. Il aurait mangé un bœuf, étranglé un lion. Il se sentait dans les membres une vigueur surhumaine, dans l'esprit une résolution invincible et une espérance infinie. Il était chez lui maintenant, au milieu de ces gens. Il venait d'y prendre position, d'y conquérir sa place. Son regard se posait sur les visages avec une assurance nouvelle, et il osa, pour la première fois, adresser la parole à sa voisine. « Vous avez, madame, les plus jolies boucles d'oreilles que j'ai jamais vues. » Elle se tourna vers lui en souriant. « C'est une idée à moi, de pendre des diamants comme ça, simplement au bout d'un fil. On dirait vraiment de la rosée, n'est-ce pas ?» Il murmura, confus de son audace et tremblant de dire une sottise. « C'est charmant, mais l'oreille aussi fait valoir la chose. » Elle le remercia d'un regard, d'un de ces clairs regards de femme qui pénètrent jusqu'au cœur. Et comme il tournait la tête, il rencontra encore les yeux de madame Forestier, toujours bienveillants, mais il crut y voir une gaieté plus vive, une malice, un encouragement. Tous les hommes maintenant parlaient en même temps avec des gestes et des éclats de voix. On discutait le grand projet du chemin de fer métropolitain. Le sujet ne fut épuisé qu'à la fin du dessert, chacun ayant une quantité de choses à dire sur la lenteur des communications dans Paris, les inconvénients des tramways, les ennuis des omnibus et la grossièreté des cochers de fiacre.
Puis on quitta la salle à manger pour aller prendre le café. Duroy, par plaisanterie, offrit son bras à la petite fille. Elle le remercia gravement et se haussa sur la pointe des pieds pour arriver à poser la main sur le coude de son voisin. En entrant dans le salon, il eut de nouveau la sensation de pénétrer dans une serre. De grands palmiers ouvraient leurs feuilles élégantes dans les 4 coins de la pièce, montaient jusqu'au plafond, puis s'élargissaient en jets d'eau. Des 2 côtés de la cheminée, des caoutchoucs, ronds comme des colonnes, étageaient l'une sur l'autre leurs longues feuilles d'un vert sombre. Et sur le piano, 2 arbustes inconnus, ronds et couverts de fleurs, l'un tout rose et l'autre tout blanc, avaient l'air de plantes factices, invraisemblables, trop belles pour être vraies. L'air était frais et pénétré d'un parfum vague, doux, qu'on aurait pu définir, dont on ne pouvait dire le nom, et le jeune homme, plus maître de lui, considéra avec attention l'appartement. Il n'était pas grand. Rien n'attirait le regard en dehors des arbustes. Aucune couleur vive ne frappait, mais on se sentait à son aise dedans, on se sentait tranquille, reposé. Il enveloppait doucement, il plaisait, mettait autour du corps quelque chose comme une caresse. Les murs étaient tendus avec une étoffe ancienne, d'un violet passé, criblée de petites fleurs de soie jaune, grosses comme des mouches. Des portières en drap bleu-gris, en drap de soldat, où l'on avait brodé quelques œillets de soie rouge, retombaient sur les portes, et les sièges, de toutes les formes, de toutes les grandeurs, éparpillés au hasard dans l'appartement, chaises longues, fauteuils énormes ou minuscules, poufs et tabourets étaient couverts de soie Louis XVI ou de beau velours d'Utrecht, fond crème à dessin grenat. « Prenez-vous du café, monsieur Duroy ?» Et madame Forestier lui tendait une tasse pleine, avec ce sourire ami qui ne quittait point sa lèvre. « Oui, madame, je vous remercie. » Il reçut la tasse, et comme il se penchait, plein d'angoisse, pour cueillir avec la pince d'argent un morceau de sucre dans le sucrier que portait la petite fille, la jeune femme lui dit à mi-voix « Faites donc votre cour à madame Walter. » Puis elle s'éloigna avant qu'il eût pu répondre un mot. Il but d'abord son café, qu'il craignait de laisser tomber sur le tapis, puis, l'esprit plus libre, il chercha un moyen de se rapprocher de la femme de son nouveau directeur et d'entamer une conversation. Tout à coup, il s'aperçut qu'elle tenait à la main sa tasse vide, et comme elle se trouvait loin d'une table, elle ne savait où la poser. Il s'élança. « Permettez, madame. »« Merci, monsieur. » Il emporta la tasse, puis il revint. « Si vous saviez, madame, quel bon moment m'a fait passer la vie française quand j'étais là-bas dans le désert. C'est vraiment le seul journal qu'on puisse lire hors de France, parce qu'il est plus littéraire, plus spirituel et moins monotone que tous les autres. On trouve de tout là-dedans. » Elle sourit avec une indifférence aimable et répondit gravement « Monsieur Walter a eu bien du mal pour créer ce type de journal qui répondait à un besoin nouveau. » Et ils se mirent à causer. Il avait la parole facile et banale, du charme dans la voix, beaucoup de grâce dans le regard et une séduction irrésistible dans la moustache. Elle s'ébouriffait sur sa lèvre, crépue, frisée, jolie, d'un blond teinté de roux avec une nuance plus pâle dans les poils hérissés des bouts. Ils parlèrent de Paris, des environs, des bords de la Seine, des villes d'eau, des plaisirs de l'été, de toutes les choses courantes sur lesquelles on peut discourir indéfiniment sans se fatiguer l'esprit. Puis, comme M. Norbert de Varenne s'approchait, un verre de liqueur à la main, Duroy s'éloigna par discrétion. Madame de Marelle, qui venait de causer avec madame Forestier, l'appela. « Eh bien, monsieur, lui dit-elle brusquement, vous voulez donc tâter du journalisme ?» Alors il parla de ses projets, en termes vagues, puis il recommença avec elle la conversation qu'il venait d'avoir avec madame Walter, mais comme il possédait mieux son sujet, il s'y montra supérieur, répétant comme de lui des choses qu'il venait d'entendre, et sans cesse,
Il regardait dans les yeux sa voisine, comme pour donner à ce qu'il disait un sens profond. Elle lui raconta à son tour des anecdotes, avec un entrain facile de femme qui se sait spirituelle et qui veut toujours être drôle. Et, devenant familière, elle posait la main sur son bras, baissait la voix pour dire des riens, qui prenaient ainsi un caractère d'intimité. Il s'exaltait intérieurement à frôler cette jeune femme qui s'occupait de lui. Il aurait voulu tout de suite se dévouer pour elle, la défendre, montrer ce qu'il valait, et les retards qu'il mettait à lui répondre indiquaient la préoccupation de sa pensée. Mais tout à coup, sans raison, Madame de Marelle l'appela « Laurine !» et la petite fille s'en vint. « Assieds-toi là, mon enfant, tu aurais froid près de la fenêtre. » Et Duroy fut pris d'une envie folle d'embrasser la fillette, comme si quelque chose de ce baiser eût dû retourner à la mer. Il demanda, d'un ton galant et paternel, « Voulez-vous me permettre de vous embrasser, mademoiselle ?» L'enfant leva les yeux sur lui d'un air surpris. Madame de Marelle dit en riant, « Réponds, je veux bien, monsieur, pour aujourd'hui, mais ce ne sera pas toujours comme ça. » Duroy, s'asseyant aussitôt, prit sur son genou Laurine, puis effleura des lèvres les cheveux ondés et fins de son front. La mère s'étonna. « Tiens, elle ne s'est pas sauvée. C'est stupéfiant. Elle se laisse d'ordinaire embrasser que par les femmes. Vous êtes irrésistible, monsieur Duroy. » Il rougit, sans répondre, et d'un mouvement léger, il balançait la petite fille sur sa jambe. Madame Forestier s'approcha et, poussant un cri d'étonnement, « Tiens, voilà Laurine apprivoisée. Quel miracle !» Jacques Rival aussi s'en venait, un cigare à la bouche, et Duroy se leva pour partir, ayant peur de gâter, par quelques mots maladroits, la besogne faite, son œuvre de conquête commencée. Il salua, prit et serra doucement la petite main tendue des femmes, puis secoua avec force la main des hommes. Il remarqua que celle de Jacques Rival était sèche et chaude, et répondait cordialement à sa pression. Celle de Norbert de Varenne, humide et froide, et fuyait en glissant entre les doigts. Celle du père Walter, froide et molle, sans énergie, sans expression. Celle de Forestier, grasse et tiède. Son ami lui dit à mi-voix, « Demain, 3 heures, n'oublie pas. » « Oh non, ne crains rien. » Quand il se retrouva sur l'escalier, il eut envie de descendre en courant, tant sa joie était véhémente, et il s'élança, enjambant les marches 2 par 2. Mais, tout à coup, il aperçut, dans la grande glace du second étage, un monsieur pressé qui venait en gambadant à sa rencontre, et il s'arrêta net, honteux comme s'il venait d'être surpris en faute. Puis, il se regarda longuement, émerveillé d'être vraiment aussi joli garçon. Puis, il se sourit avec complaisance. Puis, prenant congé de son image, il se salua très bas, avec cérémonie, comme on salue les grands personnages. Chapitre 3. Quand Georges Duroy se retrouva dans la rue, il hésita sur ce qu'il ferait. Il avait envie de courir, de rêver, d'aller devant lui en songeant à l'avenir et en respirant l'air doux de la nuit. Mais la pensée de la série d'articles demandés par le père Walter le poursuivait. Et il se décida à rentrer tout de suite pour se mettre au travail. Il revint à grands pas, gagna le boulevard extérieur et le suivit jusqu'à la rue Boursault qu'il habitait. Sa maison, haute de 6 étages, était peuplée par 20 petits ménages, ouvriers et bourgeois, et il éprouva, en montant l'escalier, dont il éclairait avec des allumettes bougies les marches sales où traînaient des bouts de papier, des bouts de cigarettes, des épluchures de cuisine, une écœurante sensation de dégoût et une hâte de sortir de là, de loger comme les hommes riches en des demeures propres,
avec des tapis, une odeur lourde de nourriture, de fausse d'aisance et d'humanité, une odeur stagnante de crasse et de vieilles murailles, qu'aucun courant d'air n'eût pu chasser de ce logis, l'emplissait du haut en bas. La chambre du jeune homme, au 5e étage, donnait, comme sur un abîme profond, sur l'immense tranchée du chemin de fer de l'Ouest, juste au-dessus de la sortie du tunnel, près de la gare des Batignolles. Duroy ouvrit sa fenêtre et s'accouda sur l'appui de fer rouillé. Au-dessous de lui, dans le fond du trou sombre, 3 signaux rouges immobiles avaient l'air de gros yeux de bêtes, et plus loin, on en voyait d'autres, et encore d'autres, encore plus loin. À tout instant, des coups de sifflet prolongés ou courts passaient dans la nuit, les uns proches, les autres à peine perceptibles, venus de là-bas, du côté d'Asnières. Ils avaient des modulations comme des appels de voix. Un d'eux se rapprochait, poussant toujours son cri plaintif, qui grandissait de seconde en seconde, et bientôt une grosse lumière jaune apparut, courant avec un grand bruit, et Duroy regarda le long chapelet des wagons s'engouffrer sous le tunnel. Puis il se dit « Allons, au travail !» Il posa sa lumière sur sa table, mais au moment de se mettre à écrire, il s'aperçut qu'il n'avait chez lui qu'un cahier de papier à lettres. Tant pis, il l'utiliserait en ouvrant la feuille dans toute sa grandeur. Il trempa sa plume dans l'encre et écrivit en tête de sa plus belle écriture « Souvenir d'un chasseur d'Afrique ». Puis il chercha le commencement de la première phrase. Il restait le front dans sa main, les yeux fixés sur le carré blanc déployé devant lui. Qu'allait-il dire? Il ne trouvait plus rien maintenant de ce qu'il avait raconté tout à l'heure. Pas une anecdote, pas un fait, rien. Tout à coup, il pensa « Il faut que je débute par mon départ ». Et il écrivit « C'était en 1874, aux environs du 15 mai, alors que la France, épuisée, se reposait après les catastrophes de l'année terrible. » Et il s'arrêta net, ne sachant comment amener ce qui suivrait, son embarquement, son voyage, ses premières émotions. Après 10 minutes de réflexion, il se décida à remettre au lendemain la page préparatoire du début et à faire tout de suite une description d'Alger. Et il traça sur son papier « Alger est une ville toute blanche », sans parvenir à énoncer autre chose. Il revoyait en souvenir la jolie cité claire, dégringolant comme une cascade de maisons plates du haut de sa montagne dans la mer. Mais il ne trouvait plus un mot pour exprimer ce qu'il avait vu, ce qu'il avait senti. Après un grand effort, il ajouta « Elle est habitée en partie par des Arabes ». Puis il jeta sa plume sur la table et se leva. Sur son petit lit de fer, où la place de son corps avait fait un creux, il aperçut ses habits de tous les jours, jetés là, vides, fatigués, flasques, vilains comme des hardes de la morgue, et sur une chaise de paille, son chapeau de soie, son unique chapeau, semblait ouvert pour recevoir l'aumône. Ses murs, tendus d'un papier gris à bouquet bleu, avaient autant de taches que de fleurs, des taches anciennes, suspectes, dont on aurait pu dire la nature. Bêtes écrasées aux gouttes d'huile, bouts de doigts graissés de pommade ou écume de la cuvette projetée pendant les lavages. Cela sentait la misère honteuse, la misère engarnie de Paris, et une exaspération le souleva contre la pauvreté de sa vie. Il se dit qu'il fallait sortir de là tout de suite, qu'il fallait en finir dès le lendemain avec cette existence besogneuse. Une ardeur de travail l'ayant soudain ressaisi, il se rassit devant sa table et recommença à chercher des phrases pour bien raconter la physionomie étrange et charmante d'Alger, cette antichambre de l'Afrique mystérieuse et profonde, l'Afrique des Arabes vagabonds et des nègres inconnus, l'Afrique inexplorée et tentante, dont on nous montre parfois dans les jardins publics, les bêtes invraisemblables qui semblent créées pour des contes de fées, les autruches, ces poules extravagantes,
les gazelles, ces chèvres divines, les girafes surprenantes et grotesques, les chameaux graves, les hippopotames monstrueux, les rhinocéros informes et les gorilles, ces frères effrayants de l'homme. Il sentait vaguement des pensées lui venir. Il les aurait dites peut-être, mais il ne les pouvait point formuler avec des mots écrits. Et son impuissance l'enfiévrant, il se leva de nouveau, les mains humides de sueur et le sang battant aux tempes. Et ses yeux étant tombés sur la note de sa blanchisseuse, montée le soir même par le concierge, il fut saisi brusquement par un désespoir éperdu. Toute sa joie disparut en une seconde, avec sa confiance en lui et sa foi dans l'avenir. C'était fini. Tout était fini. Il ne ferait rien, il ne saurait rien. Il se sentait vide, incapable, inutile, condamné. Et il retourna s'accouder à la fenêtre, juste au moment où un train sortait du tunnel, avec un bruit subit et violent. Il s'en allait là-bas, à travers les champs et les plaines, vers la mer. Et le souvenir de ses parents entra au cœur de Duroy. Il allait passer près d'eux, ce convoi, à quelques lieues seulement de leur maison. Il la revit, la petite maison, au haut de la côte, dominant Rouen et l'immense vallée de la Seine, à l'entrée du village de Canteleu. Son père et sa mère tenaient un petit cabaret, une guinguette, où les bourgeois des faubourgs venaient déjeuner le dimanche, à la Belle Vue. Ils avaient voulu faire de leur fils un monsieur, et l'avaient mis au collège. Ses études finies et son baccalauréat manqué, il était parti pour le service, avec l'intention de devenir officier, colonel, général. Mais, dégoûté de l'état militaire, bien avant d'avoir fini ses 5 années, il avait rêvé de faire fortune à Paris. Il y était venu, son temps expiré, malgré les prières du père et de la mère, qui, leur songe envolé, voulaient le garder maintenant. À son tour, il espérait un avenir. Il entrevoyait le triomphe, au moyen d'événements encore confus dans son esprit, qu'il saurait assurément faire naître et seconder. Il avait eu au régiment des succès de garnison, des bonnes fortunes faciles, et même des aventures dans un monde plus élevé, ayant séduit la fille d'un percepteur qui voulait tout quitter pour le suivre, et la femme d'un avoué qui avait tenté de se noyer, par désespoir d'être délaissé. Ses camarades disaient de lui « C'est un malin, c'est un roublard, c'est un débrouillard qui saura se tirer d'affaire. » Et il s'était promis, en effet, d'être un malin, un roublard et un débrouillard. Sa conscience native de Normand, frottée par la pratique quotidienne de l'existence de garnison, distendue par les exemples de maraudage en Afrique, de bénéfices illicites, de supercheries suspectes, fouettée aussi par les idées d'honneur qui ont cours dans l'armée, par les bravades militaires, les sentiments patriotiques, les histoires magnanimes racontées entre sous-offres, et par la gloriole du métier, était devenue une sorte de boîte à triple fond où l'on trouvait de tout. Mais le désir d'arriver y régnait en maître. Il s'était remis, sans s'en apercevoir, à rêvasser comme il faisait chaque soir. Il imaginait une aventure d'amour magnifique, qui l'amenait d'un seul coup à la réalisation de son espérance. Il épousait la fille d'un banquier ou d'un grand seigneur, rencontrée dans la rue et conquise à première vue. Le sifflet strident d'une locomotive qui, sortie toute seule du tunnel comme un gros lapin de son terrier, et courant à toute vapeur sur les rails, filait vers le garage des machines où elle allait se reposer, le réveilla de son songe. Alors, ressaisi par l'espoir confus et joyeux qui hantait toujours son esprit, il jeta, à tout hasard, un baiser dans la nuit, un baiser d'amour vers l'image de la femme attendue, un baiser de désir vers la fortune convoitée. Puis il ferma sa fenêtre et commença à se dévêtir en murmurant « Bah,
Je serai mieux disposé demain matin. Je n'ai pas l'esprit libre ce soir. Et puis, j'ai peut-être aussi un peu trop bu. On ne travaille pas bien dans ces conditions-là. » Il se mit au lit, souffla sa lumière, et s'endormit presque aussitôt. Il se réveilla de bonne heure, comme on s'éveille au jour d'espérances vives ou de soucis, et sautant du lit, il alla ouvrir sa fenêtre pour avaler une bonne tasse d'air frais, comme il disait. Les maisons de la rue de Rome, en face, de l'autre côté du large fossé du chemin de fer, éclatantes dans la lumière du soleil levant, semblaient peintes avec de la clarté blanche. Sur la droite, au loin, on apercevait les coteaux d'Argenteuil, les hauteurs de Sannois et les moulins d'Orgemont dans une brume bleuâtre et légère, semblable à un petit voile flottant et transparent qui aurait été jeté sur l'horizon. Duroy demeura quelques minutes à regarder la campagne lointaine, et il murmura « Il ferait bougrement bon là-bas, un jour comme ça. » Puis il songea qu'il lui fallait travailler, et tout de suite, et aussi envoyer, moyennant 10 sous, le fils de sa concierge dire à son bureau qu'il était malade. Et il s'assit devant sa table, trempa sa plume dans l'encrier, prit son front dans sa main et chercha des idées. Ce fut en vain, rien ne venait. Il ne se découragea pas, cependant. Il pensa « Baf, j'en ai pas l'habitude. C'est un métier à apprendre comme tous les métiers. Il faut qu'on m'aide les premières fois. Je vais trouver Forestier, qui me mettra mon article sur pied en 10 minutes. » Et il s'habilla. Quand il fut dans la rue, il jugea qu'il était encore trop tôt pour se présenter chez son ami, qui devait dormir tard. Il se promena donc, tout doucement, sous les arbres du boulevard extérieur. Il n'était pas encore 9 heures, et il gagna le parc Monceau, tout frais de l'humidité des arrosages. S'étant assis sur un banc, il se remit à rêver. Un jeune homme allait et venait devant lui, très élégant, attendant une femme sans doute. Elle parut, voilée, le pied rapide, et ayant pris son bras, après une courte poignée de main, ils s'éloignèrent. Un tumultueux besoin d'amour entra au cœur de Duroy, un besoin d'amour distingué, parfumé, délicate. Il se leva et se remit en route en songeant à Forestier. Avait-il de la chance, celui-là? Il arriva devant sa porte au moment où son ami sortait. « Te voilà, à cette heure-ci? Que me voulais-tu » Duroy, troublé de le rencontrer ainsi, comme il s'en allait, balbutia « C'est que je ne peux pas arriver à faire mon article. Tu sais, l'article que M. Walter m'a demandé sur l'Algérie. Ça n'est pas bien étonnant, étant donné que je n'ai jamais écrit. Et il faut de la pratique pour ça, comme pour tout. Je m'y ferai bien vite, j'en suis sûr, mais pour débuter, je ne sais pas comment m'y prendre. J'ai bien les idées, je les ai toutes, et je ne parviens pas à les exprimer. » Il s'arrêta, hésitant un peu. Forestier souriait avec malice. « Je connais ça. » Duroy reprit. « Oui, ça doit arriver à tout le monde en commençant. Eh bien, je venais te demander un coup de main. En 10 minutes, tu me mettrais ça sur pied, toi. Tu me montrerais la tournure qu'il faut prendre. Tu me donnerais là une bonne leçon de style, et sans toi, je ne m'en tirerais pas. » L'autre souriait toujours d'un air gai. Il tapa sur le bras de son ancien camarade et lui dit « Va-t'en trouver ma femme, elle t'arrangera ton affaire aussi bien que moi. Je l'ai dressée à cette besogne-là. Moi, je n'ai pas le temps ce matin, sans quoi je l'aurais fait bien volontiers. » Duroy, intimidé soudain, hésitait, n'osait point. « Mais à cette heure-ci, je ne peux pas me présenter devant elle. »« Si, parfaitement. Elle est levée. Tu la trouveras dans mon cabinet de travail, en train de mettre en ordre des notes pour moi. » L'autre refusait de monter. « Non, ça n'est pas possible. » Forestier le prit par les épaules, le fit pivoter sur ses talons et, le poussant vers l'escalier, « Mais va donc, grand serin, quand je te dis d'y aller, tu ne vas pas me forcer à regrimper mes 3 étages pour te présenter et expliquer ton cas. »
Alors du roi se décida. « Merci, j'y vais. Je lui dirai que tu m'as forcé, absolument forcé, à venir la trouver. »« Oui, elle te mangera pas, sois tranquille. Surtout n'oublie pas, tantôt, 3 heures. »« Oh, ne crains rien. » Et Forestier s'en alla de son air pressé, tandis que du roi se mit à monter lentement, marche à marche, cherchant ce qu'il allait dire et inquiet de l'accueil qu'il recevrait. Le domestique vint lui ouvrir. Il avait un tablier bleu et tenait un balai dans ses mains. « Monsieur est sorti, » dit-il sans attendre la question. Du roi insista. « Demandez à Madame Forestier si elle peut me recevoir et prévenez-la que je viens de la part de son mari, que j'ai rencontré dans la rue. » Puis il attendit. L'homme revint, ouvrit une porte à droite et annonça « Madame attend monsieur. » Elle était assise sur un fauteuil de bureau, dans une petite pièce dont les murs se trouvaient entièrement cachés par des livres bien rangés sur des planches de bois noir. Les reliures, de tons différents, rouges, jaunes, vertes, violettes et bleues, mettaient de la couleur et de la gaieté dans cet alignement monotone de volumes. Elle se retourna, souriant toujours, enveloppée d'un peignoir blanc garni de dentelles, et elle tendit sa main, montrant son bras nu dans la manche largement ouverte. « Déjà ?» dit-elle, puis elle reprit. « Ce n'est point un reproche, c'est une simple question. » Il balbutia. « Oh, madame, je ne voulais pas monter, mais votre mari, que j'ai rencontré en bas, m'y a forcé. Je suis tellement confus que je n'ose pas dire ce qui m'amène. » Elle montrait un siège. « Asseyez-vous et parlez. » Elle maniait entre 2 doigts une plume d'oie en la tournant agilement, et devant elle, une grande page de papier demeurait écrite à moitié, interrompue à l'arrivée du jeune homme. Elle avait l'air chez elle, devant cette table de travail, à l'aise comme dans son salon, occupée à sa besogne ordinaire. Un parfum léger s'envolait du peignoir, le parfum frais de la toilette récente, et du roi cherchait à deviner, croyait voir le corps jeune et clair, gras et chaud, doucement enveloppé dans l'étoffe moelleuse. Elle reprit, comme il ne parlait pas, « Eh bien, dites, qu'est-ce que c'est ?» Il murmura, en hésitant, « Voilà, mais vraiment, je n'ose pas. C'est que j'ai travaillé hier soir très tard et ce matin très tôt pour faire cet article sur l'Algérie que M. Walter m'a demandé. Et je n'arrive à rien de bon. J'ai déchiré tous mes essais. Je n'ai pas l'habitude de ce travail-là, moi. Et je venais demander à Forestier de m'aider, pour une fois. » Elle l'interrompit en riant de tout son cœur, heureuse, joyeuse et flattée. « Et il vous a dit de venir me trouver. C'est gentil, ça. »« Oui, madame. Il m'a dit que vous me tireriez d'embarras mieux que lui. Mais moi, je n'osais pas, je ne voulais pas. Vous comprenez ?» Elle se leva. « Ça va être charmant de collaborer comme ça. Je suis ravie de votre idée. Tenez, asseyez-vous à ma place, car on connaît mon écriture au journal, et nous allons vous tourner un article. Mais là, un article à succès. » Il s'assit, prit une plume, étala devant lui une feuille de papier, et attendit. Madame Forestier, restée debout, le regardait faire ses préparatifs. Puis elle atteignit une cigarette sur la cheminée et l'alluma. « Je ne puis pas travailler sans fumer, dit-elle. Voyons, qu'allez-vous raconter ?» Il leva la tête vers elle, avec étonnement. « Mais je ne sais pas, moi, puisque je suis venu vous trouver pour ça. » Elle reprit. « Oui, je vous arrangerai la chose. Je ferai la sauce, mais il me faut le plat. » Il demeurait embarrassé. Enfin, il prononça, avec hésitation, « Je voudrais raconter mon voyage depuis le commencement. » Alors, elle s'assit en face de lui, de l'autre côté de la grande table, et, le regardant dans les yeux, « Eh bien, racontez-le-moi d'abord, pour moi toute seule. Vous entendez, bien doucement, sans rien oublier. »
et je choisirai ce qu'il faut prendre. » Mais, comme il ne savait pas par où commencer, elle se mit à l'interroger comme aurait fait un prêtre au confessionnal, posant des questions précises qui lui rappelaient des détails oubliés, des personnages rencontrés, des figures seulement aperçues. Quand elle l'eut contraint à parler ainsi pendant un petit quart d'heure, elle l'interrompit tout à coup. « Maintenant, nous allons commencer. D'abord, nous supposons que vous adressez à un ami vos impressions, ce qui vous permet de dire un tas de bêtises, de faire des remarques de toute espèce, d'être naturel et drôle si nous pouvons. Commencez. Mon cher Henri, tu veux savoir ce que c'est que l'Algérie? Tu le sauras. Je vais t'envoyer, n'ayant rien à faire dans la petite case de boue sèche qui me sert d'habitation, une sorte de journal de ma vie, jour par jour, heure par heure. Ce sera un peu vif quelquefois. Tant pis, tu n'es pas obligé de le montrer aux dames de ta connaissance. » Elle s'interrompit pour rallumer sa cigarette éteinte, et aussitôt le petit grincement criard de la plume d'oie sur le papier s'arrêta. « Nous continuons, dit-elle. L'Algérie est un grand pays français sur la frontière des grands pays inconnus qu'on appelle le désert, le Sahara, l'Afrique centrale, etc., etc. Alger est la porte blanche et charmante de cet étrange continent. Mais d'abord, il faut y aller, ce qui n'est pas rose pour tout le monde. Je suis, tu le sais, un excellent écuyer, puisque je dresse les chevaux du colonel, mais on peut être bon cavalier et mauvais marin, c'est mon cas. Te rappelles-tu le major Saint-Bretat, que nous appelions le docteur IPK? Quand nous nous jugions mûrs pour 24 heures d'infirmerie, pays béni, nous passions à la visite. Il était assis sur sa chaise, avec ses grosses cuisses ouvertes, dans son pantalon rouge, ses mains sur ses genoux, les bras formant pont, le coude en l'air, et il roulait ses gros yeux de loto en mordillant sa moustache blanche. Tu te rappelles sa prescription? Ce soldat est atteint d'un dérangement d'estomac. Administrez-lui le vomitif numéro 3, selon ma formule, puis 12 heures de repos. Il ira bien. Il était souverain, ce vomitif. Souverain et irrésistible. On l'avalait donc, puisqu'il le fallait. Puis, quand on avait passé par la formule du docteur IPK, on jouissait de 12 heures de repos bien gagnées. Eh bien, mon cher, pour atteindre l'Afrique, il faut subir, pendant 40 heures, une autre sorte de vomitif irrésistible, selon la formule de la compagnie transatlantique. Elle se frottait les mains, tout à fait heureuse de son idée. Elle se leva et se mit à marcher, après avoir allumé une autre cigarette, et elle dictait, en soufflant des filets de fumée qui sortaient d'abord tout droit d'un petit trou rond au milieu de ses lèvres serrées, puis, s'élargissant, s'évaporait, en laissant par place, dans l'air, des lignes grises, une sorte de brume transparente, une buée pareille à des fils d'araignée. Parfois, d'un coup de sa main ouverte, elle effaçait ces traces légères et plus persistantes. Parfois aussi, elle les coupait d'un mouvement tranchant de l'index et regardait ensuite, avec une attention grave, les deux tronçons d'imperceptible vapeur disparaître lentement. Et Duroy, les yeux levés, suivait tous ses gestes, toutes ses attitudes, tous les mouvements de son corps et de son visage, occupé à ce jeu vague qui ne prenait point sa pensée. Elle imaginait maintenant les péripéties de la route, portraiturait des compagnons de voyage inventés par elle, et ébauchait une aventure d'amour avec la femme d'un capitaine d'infanterie qui allait rejoindre son mari. Puis, s'étant assise, elle interrogea Duroy sur la topographie de l'Algérie qu'elle ignorait absolument. En 10 minutes, elle en sut autant que lui, et elle fit un petit chapitre de géographie politique et coloniale pour mettre le lecteur au courant et le bien préparer à comprendre les questions sérieuses qui seraient soulevées dans les articles suivants. Puis elle continua par une excursion dans la province d'Oran, une excursion fantaisiste, où il était surtout question des femmes, des Mauresques, des Juives, des Espagnols. « Il n'y a que ça qui intéresse, » disait-elle. Elle termina par un séjour à Saïda, au pied des hauts plateaux, et par une jolie petite intrigue entre le sous-officier Georges Duroy
et une ouvrière espagnole employée à la manufacture d'Alpha de Ain el-Hadjar. Elle racontait les rendez-vous, la nuit, dans la montagne pierreuse et nue, alors que les chacals, les hyènes et les chiens arabes crient, aboient et hurlent au milieu des rocs. Et elle prononça d'une voix joyeuse « La suite à demain !» Puis, se relevant, « C'est comme ça qu'on écrit un article, mon cher monsieur. Signez, s'il vous plaît. » Il hésitait. « Mais signez donc !» Alors il se mit à rire et écrivit au bas de la page « Georges Duroy ». Elle continuait à fumer en marchant, et il la regardait toujours, ne trouvant rien à dire pour la remercier, heureux d'être près d'elle, pénétré de reconnaissance et du bonheur sensuel de cette intimité naissante. Il lui semblait que tout ce qui l'entourait faisait partie d'elle, tout jusqu'aux murs couverts de livres, les sièges, les meubles, l'air où flottait l'odeur du tabac, avait quelque chose de particulier, de bon, de doux, de charmant, qui venait d'elle. Brusquement, elle demanda « Qu'est-ce que vous pensez de mon amie, Madame de Marelle ?» Il fut surpris. « Mais je la trouve très séduisante. » « N'est-ce pas ?»« Oui, certainement. » Il avait envie d'ajouter « Mais pas autant que vous. » Il n'osa point. Elle reprit « Et si vous saviez comme elle est drôle, originale, intelligente. C'est une bohème, par exemple, une vraie bohème. C'est pour cela que son mari ne l'aime guère. Il ne voit que le défaut et n'apprécie point les qualités. » Duroy fut stupéfait d'apprendre que Madame de Marelle était mariée. C'était bien naturel, pourtant. Il demanda « Tiens, elle est mariée. Et qu'est-ce que fait son mari ?» Madame Forestier haussa tout doucement les épaules et les sourcils, d'un seul mouvement plein de significations incompréhensibles. « Oh, il est inspecteur de la ligne du Nord. Il passe 8 jours par mois à Paris, ce que sa femme appelle le service obligatoire, ou encore la corvée de semaine, ou encore la semaine sainte. Quand vous la connaîtrez mieux, vous verrez comme elle est fine et gentille. Allez donc la voir un de ces jours. » Duroy ne pensait plus à partir. Il lui semblait qu'il allait rester toujours, qu'il était chez lui. Mais la porte s'ouvrit sans bruit, et un grand monsieur s'avança qu'on n'avait point annoncé. Il s'arrêta en voyant un homme. Madame Forestier parut gênée une seconde, puis elle dit de sa voix naturelle, bien qu'un peu de rose lui fût monté des épaules au visage. « Mais entrez donc, mon cher. Je vous présente un bon camarade de Charles, monsieur Georges Duroy, un futur journaliste. » Puis, sur un ton différent, elle annonça « le meilleur et le plus intime de nos amis, le comte de Vaudrec. » Les deux hommes se saluèrent, en se regardant au fond des yeux, et Duroy, tout aussitôt, se retira. On ne le retint pas. Il balbutia quelques remerciements, serra la main tendue de la jeune femme, s'inclina encore devant le nouveau venu, qui gardait un visage froid et sérieux d'homme du monde, et il sortit, tout à fait troublé, comme s'il venait de commettre une sottise. En se retrouvant dans la rue, il se sentit triste, mal à l'aise, obsédé par l'obscure sensation d'un chagrin voilé. Il allait devant lui, se demandant pourquoi cette mélancolie subite lui était venue. Il ne trouvait point, mais la figure sévère du comte de Vaudrec, un peu vieux déjà, avec des cheveux gris, l'air tranquille et insolent d'un particulier très riche et sûr de lui, revenait sans cesse dans son souvenir. Et il s'aperçut que l'arrivée de cet inconnu, brisant un tête-à-tête charmant où son cœur s'accoutumait déjà, avait fait passer en lui cette impression de froid et de désespérance qu'une parole entendue, une misère entrevue, les moindres choses parfois, suffisent à nous donner. Et il lui semblait aussi que cet homme, sans qu'il devinât pourquoi, avait été mécontent de le trouver là. Il n'avait plus rien à faire jusqu'à 3 heures,
et il n'était pas encore midi. Il lui restait en poche 6,50 francs. Il alla déjeuner au Bouillon du Val, puis il rôda sur le boulevard et, comme 3 heures sonnaient, il monta l'escalier réclame de la vie française. Les garçons de bureau, assis sur une banquette, les bras croisés, attendaient, tandis que, derrière une sorte de petite chaire de professeur, un huissier classait la correspondance qui venait d'arriver. La mise en scène était parfaite pour en imposer aux visiteurs. Tout le monde avait de la tenue, de l'allure, de la dignité, du chic, comme il convenait dans l'antichambre d'un grand journal. Duroy demanda « Monsieur Walter, s'il vous plaît ?» L'huissier répondit « Monsieur le directeur est en conférence. Si monsieur veut bien s'asseoir un peu. » Et il indiqua le salon d'attente, déjà plein de monde. On voyait là des hommes graves, décorés, importants, et des hommes négligés au linge invisible, dont la redingote, fermée jusqu'au col, portait sur la poitrine des dessins de taches, rappelant les découpures des continents et des mers sur les cartes de géographie. 3 femmes étaient mêlées à ces gens. Une d'elles était jolie, souriante, parée, et avait l'air d'une cocotte. Sa voisine, au masque tragique, ridée, parée aussi d'une façon sévère, portait en elle ce quelque chose de fripé, d'artificiel, qu'ont en général les anciennes actrices. Une sorte de fausse jeunesse éventée, comme un parfum d'amour ranci. La 3e femme, en deuil, se tenait dans un coin, avec une allure de veuve désolée. Duroy pensa qu'elle venait demander l'aumône. Cependant, on ne faisait entrer personne, et plus de 20 minutes s'étaient écoulées. Alors, Duroy eut une idée, et retournant trouver l'huissier, « Monsieur Walter m'a donné rendez-vous à 3 heures, dit-il. En tout cas, voyez si mon ami, Monsieur Forestier, n'est pas ici. » Alors, on le fit passer par un long corridor qui l'amena dans une grande salle où 4 messieurs écrivaient autour d'une large table verte. Forestier, debout devant la cheminée, fumait une cigarette en jouant au bilboquet. Il était très adroit à ce jeu et piquait à tout coup la bille énorme en buis jaune sur la petite pointe de bois. Il comptait 22, 23, 24, 25. Duroy prononça 26. Et son ami leva les yeux sans arrêter le mouvement régulier de son bras. « Tiens, te voilà! Hier, j'ai fait 57 coups de suite. Il n'y a que Saint-Potin qui soit plus fort que moi ici. As-tu vu le patron? Il n'y a rien de plus drôle que de regarder cette vieille bedole de Norbert jouer au bilboquet. Il ouvre la bouche comme pour avaler la boule. » Un des rédacteurs tourna la tête vers lui. « Dis donc, Forestier, j'en connais un à vendre, un superbe, en bois des îles. Il a appartenu à la reine d'Espagne, à ce qu'on dit. On en réclame 60 francs. Ça n'est pas cher ?» Forestier demanda « Où loge-t-il » Et comme il avait manqué son 37e coup, il ouvrit une armoire où Duroy aperçut une vingtaine de bilboquets superbes, rangés et numérotés comme des bibelots dans une collection. Puis, ayant posé son instrument à sa place ordinaire, il répéta « Où loge-t-il, ce joyau ?» Le journaliste répondit « Chez un marchand de billets du vaudeville. Je t'apporterai la chose demain, si tu veux. »« Oui, c'est entendu. S'il est vraiment beau, je le prends. On n'a jamais trop de bilboquets. » Puis, se tournant vers Duroy, « Viens avec moi, je vais t'introduire chez le patron, sans quoi tu pourrais moisir jusqu'à 7 heures du soir. » Ils retraversèrent le salon d'attente, où les mêmes personnes demeuraient dans le même ordre. Dès que Forestier parut, la jeune femme et la vieille actrice, se levant vivement, vinrent à lui. Il les emmena, l'une après l'autre, dans l'embrasure de la fenêtre, et, bien qu'il prît soin de causer à voix basse, Duroy remarqua qu'il les tutoyait l'une et l'autre. Puis, ayant poussé 2 portes capitonnées, ils pénétrèrent chez le directeur. La conférence, qui durait depuis 1 heure, était une partie d'écarté avec quelques-uns de ces messieurs à chapeau plat que Duroy avait remarqués la veille. M. Walter tenait les cartes et jouait avec une attention concentrée des mouvements cauteleux,
tandis que son adversaire abattait, relevait, maniait les légers cartons coloriés avec une souplesse, une adresse et une grâce de joueur exercé. Norbert de Varenne écrivait un article, assis dans le fauteuil directorial, et Jacques Rival, étendu tout au long sur un divan, fumait un cigare, les yeux fermés. On sentait là-dedans le renfermé, le cuir des meubles, le vieux tabac et l'imprimerie. On sentait cette odeur particulière des salles de rédaction que connaissent tous les journalistes. Sur la table en bois noir, aux incrustations de cuivre, un incroyable amas de papier gisait. Lettres, cartes, journaux, revues, notes de fournisseurs, imprimées de toute espèce. Forestier serra les mains des parieurs, debout derrière les joueurs, et, sans dire un mot, regarda la partie. Puis, dès que le père Walter eut gagné, il présenta « Voici mon ami, du roi ». Le directeur considéra brusquement le jeune homme, de son coup d'œil glissé par-dessus le verre des lunettes, puis il demanda « M'apportez-vous mon article ? Ça irait très bien aujourd'hui, en même temps que la discussion morale. » Duroy tira de sa poche les feuilles de papier pliées en 4. « Voici, monsieur. » Le patron parut ravi et souriant. « Très bien, très bien. Vous êtes de parole. Faudra me revoir ça, Forestier. » Mais Forestier s'empressa de répondre. « Ce n'est pas la peine, monsieur Walter. J'ai fait la chronique avec lui pour lui apprendre le métier. Elle est très bonne. » Et le directeur, qui recevait à présent les cartes données par un grand monsieur maigre, un député du centre-gauche, ajouta avec indifférence « C'est parfait, alors. » Forestier ne le laissa pas commencer sa nouvelle partie et, se baissant vers son oreille, « Vous savez que vous m'avez promis d'engager Duroy pour remplacer Marambeau. Voulez-vous que je le retienne aux mêmes conditions ?»« Oui, parfaitement. » Et, prenant le bras de son ami, le journaliste l'entraîna pendant que M. Walter se remettait à jouer. Norbert de Varenne n'avait pas levé la tête. Il semblait n'avoir pas vu ou reconnu Duroy. Jacques Rival, au contraire, lui avait serré la main avec une énergie démonstrative et voulu de bons camarades sur qui on peut compter en cas d'affaire. Ils retraversèrent le salon d'attente et, comme tout le monde levait les yeux, Forestier dit à la plus jeune des femmes, assez haut pour être entendue des autres patients, « Le directeur va vous recevoir tout à l'heure. Il est en conférence en ce moment avec 2 membres de la commission du budget. » Puis il passa vivement, d'un air important et pressé, comme s'il allait rédiger aussitôt une dépêche de la plus extrême gravité. Dès qu'ils furent rentrés dans la salle de rédaction, Forestier retourna prendre immédiatement son bilboquet, et tout en se remettant à jouer et en coupant ses phrases pour compter les coups, il dit à Duroy « Voilà, tu viendras ici tous les jours à 3 heures, et je te dirai les courses et les visites qu'il faudra faire, soit dans le jour, soit dans la soirée, soit dans la matinée. 1. Je vais te donner d'abord une lettre d'introduction pour le chef du premier bureau de la préfecture de police. 2. Qui te mettra en rapport avec un de ses employés. Et tu t'arrangeras avec lui pour toutes les nouvelles importantes. 3. Du service de la préfecture, les nouvelles officielles et quasi-officielles, bien entendu. Pour tout le reste, pour tout le détail, tu t'adresseras à Saint-Potin, qui est au courant. 4. Et tu le verras tout à l'heure ou demain. Il faudra surtout t'accoutumer à tirer les verres du nez des gens que je t'enverrai voir. 5. Et à pénétrer partout, malgré les portes fermées. 6. Tu toucheras pour cela 200 francs par mois de fixe, plus 2 sous la ligne pour les échos intéressants de temps cru. 7. Plus 2 sous la ligne également pour les articles qu'on te commandera sur des sujets divers. 8. Puis il ne fit plus attention qu'à son jeu, et il continua à compter lentement. 9. 10. 11. 12. 13. Il manqua le 14e et, jurant « Nom de Dieu de 13 ! Il me porte toujours la guigne, ce bougre-là. Je mourrai un 13, certainement. » Un des rédacteurs, qui avait fini sa besogne, prit à son tour un bilboquet dans l'armoire. C'était un tout petit homme qui avait l'air d'un enfant, bien qu'il fût âgé de 35 ans. Et plusieurs autres journalistes étant entrés, ils allèrent l'un et l'autre chercher le joujou qui leur appartenait. Bientôt, ils furent 6, côte à côte, le dos au mur,
qui lançait en l'air, d'un mouvement pareil et régulier, les boules rouges, jaunes ou noires, suivant la nature du bois. Et une lutte s'étant établie, les 2 rédacteurs qui travaillaient encore se levèrent pour juger les coups. Forestier gagna de 11 points. Alors le petit homme à l'air enfantin, qui avait perdu, sonna le garçon de bureau et commanda 9 bocs. Et ils se remirent à jouer en attendant les rafraîchissements. Duroy but un verre de bière avec ses nouveaux confrères, puis il demanda à son ami « Que faut-il que je fasse ?» L'autre répondit « Je n'ai rien pour toi aujourd'hui. Tu peux t'en aller si tu veux. » Et notre article, est-ce ce soir qu'il passera ? Oui, mais ne t'en occupe pas, je corrigerai les épreuves. Fais la suite pour demain et viens ici à 3 heures, comme aujourd'hui. Et Duroy, ayant serré toutes les mains, sans savoir même le nom de leur possesseur, redescendit le bel escalier, le cœur joyeux et l'esprit allègre. Chapitre 4. Georges Duroy dormit mal, tant l'excitait le désir de voir imprimer son article. Dès que le jour parut, il fut debout, et il rôdait dans la rue, bien avant l'heure où les porteurs de journaux vont, en courant, de kiosque en kiosque. Alors, il gagna la gare Saint-Lazare, sachant bien que la vie française y arriverait avant de parvenir dans son quartier. Comme il était encore trop tôt, il erra sur le trottoir. Il vit arriver la marchande qui ouvrit sa boutique de verre. Puis il aperçut un homme portant sur sa tête un tas de grands papiers pliés. Il se précipita. C'était le Figaro, le Gil Blas, le Gaulois, l'Événement et 2 ou 3 autres feuilles du matin. Mais la vie française n'y était pas. Une peur le saisit. Si on avait remis au lendemain les souvenirs d'un chasseur d'Afrique, ou si, par hasard, la chose n'avait pas plu, au dernier moment, au père Walter. En redescendant vers le kiosque, il s'aperçut qu'on vendait le journal, sans qu'il l'eût vu apporter. Il se précipita, le déplia après avoir jeté les 3 sous, et parcourut les titres de la première page. Rien. Son cœur se mit à battre. Il ouvrit la feuille et il eut une forte émotion en lisant, au bas d'une colonne, en grosses lettres, « Georges Duroy ». Ça y était. Quelle joie! Il se mit à marcher, sans penser, le journal à la main, le chapeau sur le côté, avec une envie d'arrêter les passants pour leur dire « Achetez ça, achetez ça, il y a un article de moi ». Il aurait voulu pouvoir crier de tous ses poumons, comme font certains hommes le soir sur les boulevards. Lisez la vie française, lisez l'article de Georges Duroy, les souvenirs d'un chasseur d'Afrique. Et tout à coup, il éprouva le désir de lire lui-même cet article, de le lire dans un endroit public, dans un café bien en vue. Et il chercha un établissement qui fût déjà fréquenté. Il lui fallut marcher longtemps. Il s'assit enfin devant une espèce de marchand de vin où plusieurs consommateurs étaient déjà installés, et il demanda un rhum, comme il aurait demandé une absinthe, sans songer à l'heure. Puis il appela « Garçon, donnez-moi la vie française ». Un homme à tablier blanc accourut. « Nous ne l'avons pas, monsieur. Nous ne recevons que le Rappel, le Siècle, la Lanterne et le Petit Parisien. » Duroy déclara, d'un ton furieux et indigné, « En voilà une boîte, alors allez me l'acheter ». Le garçon y courut, la rapporta. Duroy se mit à lire son article, et plusieurs fois il dit tout haut « Très bien, pour attirer l'attention des voisins et leur inspirer le désir de savoir ce qu'il y avait dans cette feuille. Puis il la laissa sur la table en s'en allant. Le patron s'en aperçut, le rappela « Monsieur, vous oubliez votre journal ?» Et Duroy répondit « Je vous le laisse, je l'ai lu. Il y a d'ailleurs aujourd'hui, dedans, une chose très intéressante. » Il ne désigna pas la chose, mais il vit, en s'en allant, un de ses voisins prendre la vie française sur la table où il l'avait laissée. Il pensa « Que vais-je faire maintenant ?»
et il se décida à aller à son bureau, toucher son mois et donner sa démission. Il tressaillit d'avance de plaisir à la pensée de la tête que feraient son chef et ses collègues. L'idée de l'effarement du chef, surtout, le ravissait. Il marchait lentement pour ne pas arriver avant 9h30, la caisse n'ouvrant qu'à 10h. Son bureau était une grande pièce sombre où il fallait tenir le gaz allumé presque tout le jour, en hiver. Elle donnait sur une cour étroite, en face d'autres bureaux. Ils étaient 8 employés là-dedans, plus un sous-chef dans un coin, caché derrière un paravent. Duroy alla d'abord chercher ses 118 francs 25 centimes, enfermés dans une enveloppe jaune et déposés dans le tiroir du commis chargé des paiements. Puis, il pénétra d'un air vainqueur dans la vaste salle de travail où il avait déjà passé tant de jours. Dès qu'il fut entré, le sous-chef, M. Potel, l'appela « C'est vous, monsieur Duroy. Le chef vous a déjà demandé plusieurs fois. Vous savez qu'il n'admet pas qu'on soit malade 2 jours de suite sans attestation du médecin. » Duroy, qui se tenait debout au milieu du bureau, préparant son effet, répondit d'une voix forte « Je m'en fiche un peu, par exemple. » Il y eut, parmi les employés, un mouvement de stupéfaction, et la tête de M. Potel apparut, effarée, au-dessus du paravent qui l'enfermait comme une boîte. Il se barricadait là-dedans par crainte des courants d'air, car il était rhumatisant. Il avait seulement percé 2 trous dans le papier pour surveiller son personnel. On entendait voler les mouches. Le sous-chef, enfin, demanda avec hésitation « Vous avez dit ?» « J'ai dit que je m'en fichais un peu. Je ne viens aujourd'hui que pour donner ma démission. Je suis entré comme rédacteur à la Vie française, avec 500 francs par mois, plus les lignes. J'y ai même débuté ce matin. » Il s'était pourtant promis de faire durer le plaisir, mais il n'avait pu résister à l'envie de tout lâcher d'un seul coup. L'effet, du reste, était complet. Personne ne bougeait. Alors Duroy déclara « Je vais prévenir M. Pertuis, puis je viendrai vous faire mes adieux. » Il sortit pour aller trouver le chef, qui s'écria en l'apercevant « Ah, vous voilà, vous savez que je ne veux pas !» L'employé lui coupa la parole. « Ce n'est pas la peine de gueuler comme ça. » M. Pertuis, un gros homme rouge comme une crête de coq, demeura suffoqué par la surprise. Duroy reprit « J'en ai assez de votre boutique. J'ai débuté ce matin dans le journalisme, où on me fait une très belle position. J'ai bien l'honneur de vous saluer. » Et il sortit. Il était vengé. Il alla en effet serrer la main de ses anciens collègues, qui osaient à peine lui parler par peur de se compromettre. Car on avait entendu sa conversation avec le chef, la porte étant restée ouverte. Et il se retrouva dans la rue avec son traitement dans sa poche. Il se paya un déjeuner succulent dans un bon restaurant à prix modéré qu'il connaissait, puis, ayant encore acheté et laissé la Vie française sur la table où il avait mangé, il pénétra dans plusieurs magasins où il acheta de menus objets, rien que pour les faire livrer chez lui et donner son nom à Georges Duroy. Il ajoutait « Je suis le rédacteur de la Vie française ». Puis, il indiquait la rue et le numéro, en ayant soin de stipuler « Vous laisserez chez le concierge ». Comme il avait encore du temps, il entra chez un lithographe qui fabriquait des cartes de visite à la minute, sous les yeux des passants. Et il s'en fit faire immédiatement une centaine, qui portaient, imprimées sous son nom, sa nouvelle qualité. Puis il se rendit au journal. Forestier le reçut de haut, comme on reçoit un inférieur. « Ah, te voilà, très bien. J'ai justement plusieurs affaires pour toi. Attends-moi 10 minutes. Je vais d'abord finir ma besogne. » Et il continua une lettre commencée. À l'autre bout de la grande table, un petit homme très pâle, bouffi, très gras, chauve, avec un crâne tout blanc et luisant, écrivait, le nez sur son papier, par suite d'une myopie excessive. Forestier lui demanda « Dis donc, Saint-Potin, à quelle heure vas-tu interviewer nos gens ?»« À 4 heures. Tu emmèneras avec toi le jeune Duroy, ici présent, et tu lui dévoileras les arcanes du métier. C'est entendu ?»
Puis, se tournant vers son ami, Forestier ajouta « As-tu apporté la suite sur l'Algérie? Le début de ce matin a eu beaucoup de succès. » Duroy, interdit, balbutia « Non, j'avais cru avoir le temps dans l'après-midi. J'ai eu un tas de choses à faire, je n'ai pas pu. » L'autre leva les épaules d'un air mécontent. « Si tu n'es pas plus exact que ça, tu rateras ton avenir, toi. Le père Walter comptait sur ta copie. Je vais lui dire que ce sera pour demain. Si tu crois que tu seras payé pour ne rien faire, tu te trompes. » Puis, après un silence, il ajouta « On doit battre le fer quand il est chaud, que diable !» Saint-Potin se leva. « Je suis prêt, dit-il. » Alors Forestier, se renversant sur sa chaise, prit une pause presque solennelle pour donner ses instructions, et se tournant vers Duroy, « Voilà, nous avons à Paris depuis 2 jours le général chinois Li Tengfao, descendu au Continental, et le Rajah Taposaïb Ramaderao Pali, descendu à l'hôtel Bristol. Vous allez leur prendre une conversation. » Puis, se tournant vers Saint-Potin, « N'oublie pas les principaux points que je t'ai indiqués. Demande au général et au Rajah leur opinion sur les menées de l'Angleterre dans l'Extrême-Orient, leurs idées sur son système de colonisation et de domination, leurs espérances relatives à l'intervention de l'Europe et de la France en particulier dans leurs affaires. » Il se tut, puis il ajouta, parlant à la cantonade, « Il sera on ne peut plus intéressant pour nos lecteurs de savoir en même temps ce qu'on pense en Chine et dans les Indes sur ces questions qui passionnent si fort l'opinion publique en ce moment. » Il ajouta pour Duroy, « Observe comment Saint-Potin s'y prendra. C'est un excellent reporter. Et tâche d'apprendre les ficelles pour vider un homme en 5 minutes. » Puis il recommença à écrire avec gravité, avec l'intention évidente de bien établir les distances, de bien mettre à sa place son ancien camarade et nouveau confrère. Dès qu'ils eurent franchi la porte, Saint-Potin se mit à rire et dit à Duroy « En voilà un faiseur. Il nous l'a fait à nous-mêmes. On dirait vraiment qu'il nous prend pour ses lecteurs. » Puis ils descendirent sur le boulevard et le reporter demanda « Buvez-vous quelque chose ?»« Oh oui, volontiers. Il fait très chaud. » Ils entrèrent dans un café et se firent servir des boissons fraîches. Et Saint-Potin se mit à parler. Il parla de tout le monde et du journal, avec une profusion de détails surprenants. Le patron, un vrai juif. Et vous savez, les juifs, on ne les changera jamais. Quelle race! Et il cita des traits étonnants d'avarice, de cette avarice particulière aux fils d'Israël, des économies de 10 centimes, des marchandages de cuisinières, des rabais honteux demandés et obtenus, toute une manière d'être d'usurier, de prêteur à gages. Et avec ça, pourtant, un bon zig qui ne croit à rien et roule tout le monde. Son journal, qui est officieux, catholique, libéral, républicain, orléaniste, tarte à la crème et boutique à 13, n'a été fondé que pour soutenir ses opérations de bourse et ses entreprises de toutes sortes. Pour ça, il est très fort. Et il gagne des millions au moyen de sociétés qui n'ont pas 4 sous de capital. Il allait toujours, appelant Duroy « Mon cher ami ». Et il a des mots à la Balzac, ce grigou. Figurez-vous que l'autre jour, je me trouvais dans le cabinet avec cette antique beudole de Norbert et ce Don Quichotte de Rival, quand Montelin, notre administrateur, arrive avec sa serviette en maroquin sous le bras, cette serviette que tout Paris connaît. Walter leva le nez et demanda « Quoi de neuf ?» Montelin répondit avec naïveté « Je viens de payer les 16 000 francs que nous devions aux marchands de papier. » Le patron fit un bond étonnant. « Vous dites que je viens de payer monsieur Privat, mais vous êtes fou. »« Pourquoi ? Pourquoi ?» Il ôta ses lunettes, les essuya, puis il sourit d'un drôle de sourire qui court autour de ses grosses joues.
chaque fois qu'il va dire quelque chose de malin ou de fort, et avec un ton gouailleur et convaincu, il prononça « Pourquoi ?» Parce que nous pouvions obtenir là-dessus une réduction de 4 à 5 000 francs. Montelin, étonné, reprit « Mais monsieur le directeur, tous les comptes étaient réguliers, vérifiés pour moi et approuvés par vous. » Alors le patron, redevenu sérieux, déclara « On n'est pas naïf comme vous. Sachez, monsieur Montelin, qu'il faut toujours accumuler ses dettes pour transiger. » Et Saint-Potin ajouta, avec un hochement de tête de connaisseur, « Hein? Est-il à la Balzac, celui-là » Duroy n'avait pas lu Balzac, mais il répondit avec conviction « Bigre, oui !» Puis le reporter parla de Madame Walter, une grande dinde, de Norbert de Varenne, un vieux raté, de Rival, une ressucée de Fervaques. Puis il en vint un forestier. « Quant à celui-là, il a de la chance d'avoir épousé sa femme. Voilà tout. » Duroy demanda « Qu'est-ce au juste que sa femme ?» Saint-Potin se frotta les mains. « Oh, une rouée, une fine mouche. C'est la maîtresse d'un vieux viveur, nommé Vaudrec, le comte de Vaudrec, qui l'a doté et marié. » Duroy sentit brusquement une sensation de froid, une sorte de crispation nerveuse, un besoin d'injurier et de gifler ce bavard. Mais il l'interrompit simplement pour lui demander « C'est votre nom, Saint-Potin » L'autre répondit avec simplicité « Non, je m'appelle Thomas. C'est au journal qu'on m'a surnommé Saint-Potin. » Et Duroy, payant les consommations, reprit « Mais il me semble qu'il est tard et que nous avons 2 nobles seigneurs à visiter. » Saint-Potin se mit à rire. « Vous êtes encore naïf, vous. Alors vous croyez comme ça que je vais aller demander à ce Chinois et à cet Indien ce qu'ils pensent de l'Angleterre, comme si je ne le savais pas mieux qu'eux ce qu'ils doivent penser pour les lecteurs de la vie française. J'en ai déjà interviewé 500 de ces Chinois, Persans, Hindous, Chiliens, Japonais et autres. Ils répondent tous la même chose d'après moi. Je n'ai qu'à reprendre mon article sur le dernier venu et à le copier mot pour mot. Ce qui change, par exemple, c'est leur tête, leur nom, leur titre, leur âge, leur suite. Oh, là-dessus, il ne faut pas d'erreur, parce que je serais relevé raide par le Figaro ou le Gaulois. Mais sur ce sujet, le concierge de l'hôtel Bristol et celui du Continental m'auront renseigné en 5 minutes. Nous irons à pied jusque-là en fumant un cigare. Total, 100 sous de voiture à réclamer au journal. Voilà, mon cher, comment on s'y prend quand on est pratique. » Duroy demanda « Ça doit rapporter bon d'être reporter dans ces conditions-là ?» Le journaliste répondit avec mystère « Oui, mais rien ne rapporte autant que les Échos, à cause des réclames déguisées. » Il s'était levé et suivait le boulevard vers la Madeleine, et Saint-Potin, tout à coup, dit à son compagnon « Vous savez, si vous avez à faire quelque chose, je n'ai pas besoin de vous, moi. » Duroy lui serra la main et s'en alla. L'idée de son article à écrire dans la soirée le tracassait, et il se mit à y songer. Il emmagasina des idées, des réflexions, des jugements, des anecdotes, tout en marchant, et il monta jusqu'au bout de l'avenue des Champs-Élysées, où on ne voyait que de rares promeneurs, Paris étant vide par ces jours de chaleur. Ayant dîné chez un marchand de vin auprès de l'Arc de Triomphe de l'Étoile, il revint lentement à pied chez lui par les boulevards extérieurs, et il s'assit devant sa table pour travailler. Mais dès qu'il eut sous les yeux la grande feuille de papier blanc, tout ce qu'il avait amassé de matériaux s'envola de son esprit, comme si sa cervelle se fût évaporée. Il essayait de ressaisir des bribes de souvenirs et de les fixer. Il lui échappait, à mesure qu'il les reprenait,
ou bien il se précipitait pêle-mêle et il ne savait comment les présenter, les habiller, ni par lequel commencer. Après 1 heure d'effort et 5 pages de papier, noircies par des phrases de début qui n'avaient point de suite, il se dit « Je ne suis pas encore assez rompu au métier, et il faut que je prenne une nouvelle leçon. » Et tout de suite, la perspective d'une autre matinée de travail avec Madame Forestier, l'espoir de ce long tête-à-tête intime, cordial, si doux, le firent tressaillir de désir. Il se coucha bien vite, ayant presque peur à présent de se remettre à la besogne et de réussir tout à coup. Il ne se leva le lendemain qu'un peu tard, éloignant et savourant d'avance le plaisir de cette visite. Il était 10 heures passées quand il sonna chez son ami. Le domestique répondit « C'est qu'un monsieur est en train de travailler. » Duroy n'avait point songé que le mari pouvait être là. Il insista cependant « Dites-lui que c'est moi, pour une affaire pressante. » Après 5 minutes d'attente, on le fit entrer dans le cabinet où il avait passé une si bonne matinée. À la place occupée par lui, Forestier, maintenant, était assis et écrivait, en robe de chambre, les pieds dans ses pantoufles, la tête couverte d'une petite toque anglaise, tandis que sa femme, enveloppée du même peignoir blanc et accoudée à la cheminée, dictait, une cigarette à la bouche. Duroy, s'arrêtant sur le seuil, murmura « Je vous demande bien pardon, je vous dérange ?» Et son ami, ayant tourné la tête, une tête furieuse, grogna « Qu'est-ce que tu veux encore? Dépêche-toi, nous sommes pressés. » L'autre interdit, balbutiait « Non, ce n'est rien, pardon. » Mais Forestier se fâchant « Allons, sacrebleu, ne perds pas de temps. Tu n'as pourtant pas forcé ma porte pour le plaisir de nous dire bonjour. » Alors Duroy, fort troublé, se décida « Non, voilà, c'est que je n'arrive pas encore à faire mon article. Et vous avez été si gentil la dernière fois que j'espérais, que j'ai osé venir. » Forestier lui coupa la parole. « Tu te fiches du monde à la fin. Alors tu t'imagines que je vais faire ton métier et que tu n'auras qu'à passer à la caisse au bout du mois. Non, elle est bonne celle-là. » La jeune femme continuait à fumer, sans dire un mot, souriant toujours d'un vague sourire qui semblait un masque aimable sur l'ironie de sa pensée. Et Duroy, rougissant, bégayait. « Excusez-moi, j'avais cru, j'avais pensé. » Puis, brusquement, d'une voix claire, « Je vous demande 1000 fois pardon, madame, en vous adressant encore mes remerciements les plus vifs pour la chronique si charmante que vous m'avez faite hier. » Puis il salua, dit à Charles « Je serai à 3 heures au journal. » Et il sortit. Il retourna chez lui, à grands pas, en grommelant. « Eh bien, je m'en vais la faire, celle-là, et tout seul, et ils verront. » À peine rentré, la colère l'excitant, il se mit à écrire. Il continua l'aventure commencée par Madame Forestier, accumulant des détails de romans feuilletons, des péripéties surprenantes et des descriptions empoulées, avec une maladresse de style de collégien et des formules de sous-officier. En 1 heure, il eut terminé une chronique qui ressemblait à un chaos de folie, et il la porta avec assurance à la vie française. La première personne qu'il rencontra fut Saint-Potin, qui, lui serrant la main avec une énergie de complice, demanda « Vous avez lu ma conversation avec le Chinois et avec l'Hindou? Et ça, c'est drôle. Ça a amusé tout Paris. Et je n'ai pas vu seulement le bout de leur nez. » Duroy, qui n'avait rien lu, prit aussitôt le journal et il parcourut de l'œil un long article intitulé « Inde et Chine », pendant que le reporter lui indiquait et soulignait les passages les plus intéressants. Forestier survint, soufflant, pressé, l'air affairé. « Ah bon, j'ai besoin de vous deux. » Et il leur indiqua une série d'informations politiques qu'il fallait se procurer pour le soir même. Duroy lui tendit son article. « Voici la suite sur l'Algérie.
Très bien, donne. Je vais la remettre au patron. Ce fut tout. Saint-Potin entraîna son nouveau confrère, et lorsqu'ils furent dans le corridor, il lui dit « Avez-vous passé à la caisse ?»« Non, pourquoi ?»« Pourquoi ? Pour vous faire payer. Voyez-vous, il faut toujours prendre un mois d'avance. On ne sait pas ce qui peut arriver. »« Mais je ne demande pas mieux. »« Je vais vous présenter au caissier. Il ne fera point de difficulté. On paye bien ici. » Et Duroy alla toucher ses 200 francs, plus 28 francs pour son article de la veille, qui, joint à ce qui lui restait de son traitement du chemin de fer, lui faisait 340 francs en poche. Jamais il n'avait tenu pareille somme, et il se crut riche pour des temps indéfinis. Puis Saint-Potin l'emmena bavarder dans les bureaux de 4 ou 5 feuilles rivales, espérant que les nouvelles qu'on l'avait chargé de recueillir avaient été prises déjà par d'autres et qu'il saurait bien les leur souffler grâce à l'abondance et à l'astuce de sa conversation. Le soir venu, Duroy, qui n'avait plus rien à faire, songea à retourner aux Folies Bergères et, payant d'audace, il se présenta au contrôle. « Je m'appelle Georges Duroy, rédacteur à la Vie française. Je suis venu l'autre jour avec monsieur Forestier, qui m'avait promis de demander mes entrées. Je ne sais s'il y a songé. » On consulta un registre. Son nom ne s'y trouvait pas inscrit. Cependant, le contrôleur, homme très affable, lui dit « Entrez toujours, monsieur, et adressez vous-même votre demande à monsieur le directeur, qui fera droit, assurément. » Il entra, et presque aussitôt, il rencontra Rachel, la femme emmenée le premier soir. Elle vint à lui. « Bonjour, mon chat. Tu vas bien ?»« Très bien. Et toi ?»« Moi, pas mal. Tu ne sais pas, j'ai rêvé 2 fois de toi depuis l'autre jour. » Duroy sourit, flatté. « Ah, et qu'est-ce que ça prouve ?»« Ça prouve que tu m'as plu, gros serin, et que nous recommencerons quand ça te dira. »« Aujourd'hui, si tu veux. »« Oui, je veux bien. »« Bon, mais écoute. » Il hésitait, un peu confus de ce qu'il allait faire. « C'est que cette fois, je n'ai pas le sou. Je viens du cercle où j'ai tout claqué. » Elle le regardait au fond des yeux, flairant le mensonge avec son instinct et sa pratique de fille habituée aux roueries et au marchandage des hommes. Elle dit « Blagueur, tu sais, ça n'est pas gentil avec moi, cette manière-là. » Il eut un sourire embarrassé. « Si tu veux 10 francs, c'est tout ce qui me reste. » Elle murmura, avec un désintéressement de courtisane qui se paye un caprice. « Ce qui te plaira, mon chéri, je ne veux que toi. » Et levant ses yeux séduits vers la moustache du jeune homme, elle prit son bras et s'appuya dessus amoureusement. « Allons boire une grenadine d'abord, et puis nous ferons un tour ensemble. Moi, je voudrais aller à l'opéra, comme ça, avec toi, pour te montrer. Et puis, nous rentrerons de bonne heure, n'est-ce pas ?» Il dormit tard chez cette fille. Il faisait jour quand il sortit, et la pensée lui vint aussitôt d'acheter La Vie française. Il ouvrit le journal d'une main fiévreuse. Sa chronique n'y était pas, et il demeurait debout sur le trottoir, parcourant anxieusement de l'œil les colonnes imprimées, avec l'espoir d'y trouver enfin ce qu'il cherchait. Quelque chose de pesant, tout à coup, accablait son cœur, car, après la fatigue d'une nuit d'amour, cette contrariété tombant sur sa lassitude avait le poids d'un désastre. Il remonta chez lui et s'endormit tout habillé sur son lit. En entrant quelques heures plus tard dans les bureaux de la rédaction, il se présenta devant M. Walter. « J'ai été tout surpris ce matin, monsieur, de ne pas trouver mon second article sur l'Algérie. » Le directeur leva la tête et, d'une voix sèche, « Je l'ai donné à votre ami Forestier, en le priant de le lire. Il ne l'a pas trouvé suffisant. Faudra me le refaire. » Duroy, furieux, sortit sans répondre un mot, et, pénétrant brusquement dans le cabinet de son camarade, « Pourquoi n'as-tu pas fait paraître ce matin ma chronique ?» Le journaliste fumait une cigarette, le dos au fond de son fauteuil et les pieds sur sa table,
salissant de ses talons un article commencé. Il articula tranquillement, avec un son de voix ennuyé et lointain, comme s'il parlait du fond d'un trou. « Le patron l'a trouvé mauvais, et m'a chargé de te le remettre pour le recommencer. Tiens, le voilà. » Et il indiqua du doigt les feuilles dépliées sous un presse-papier. Duroy, confondu, ne trouva rien à dire, et comme il mettait sa prose dans sa poche, Forestier reprit « Aujourd'hui, tu vas te rendre d'abord à la préfecture. » Et il indiqua une série de courses d'affaires, de nouvelles à recueillir. Duroy s'en alla sans avoir pu découvrir le mot mordant qu'il cherchait. Il rapporta son article le lendemain et lui fut rendu de nouveau. L'ayant refait une troisième fois et le voyant refuser, il comprit qu'il allait trop vite et que la main de Forestier pouvait seule l'aider dans sa route. Il ne parla donc plus des souvenirs d'un chasseur d'Afrique, en se promettant d'être souple et rusé puisqu'il le fallait, et de faire en attendant mieux son métier de reporter avec zèle. Il connut les coulisses des théâtres et celles de la politique, les corridors et le vestibule des hommes d'État et de la Chambre des députés, les figures importantes des attachés de cabinet et les mines renfrognées des huissiers endormis. Il eut des rapports continus avec des ministres, des concierges, des généraux, des agents de police, des princes, des souteneurs, des courtisanes, des ambassadeurs, des évêques, des proxénètes, des rastaquaires, des hommes du monde, des grecs, des cochers de fiacre, des garçons de café et bien d'autres, étant devenu l'ami intéressé et indifférent de tous ces gens, les confondant dans son estime, les toisant à la même mesure, les jugeant avec le même œil, à force de les voir tous les jours, à toute heure, sans transition d'esprit, et de parler avec eux tous des mêmes affaires concernant son métier, et se comparer lui-même à un homme qui goûterait coup sur coup les échantillons de tous les vins et ne distinguerait bientôt plus le château Margaux de l'Argenteuil. Il devint, en peu de temps, un remarquable reporter, sûr de ses informations, rusé, rapide, subtil, une vraie valeur pour le journal, comme disait le père Walter, qui s'y connaissait en rédacteur. Cependant, comme il ne touchait que 10 centimes la ligne, plus ses 200 francs de fixe, et comme la vie de boulevard, la vie de café, la vie de restaurant coûte cher, il n'avait jamais le sou et se désolait de sa misère. C'est un truc à saisir, pensait-il, en voyant certains confrères aller la poche pleine d'or, sans jamais comprendre quels moyens secrets il pouvait bien employer pour se procurer cette aisance. Et il soupçonnait, avec envie, des procédés inconnus et suspects, des services rendus, toute une contrebande acceptée et consentie. Or, il lui fallait pénétrer le mystère, entrer dans l'association tacite, s'imposer aux camarades qui partageaient sans lui. Et il rêvait souvent le soir, en regardant de sa fenêtre passer les trains, aux procédés qu'il pourrait employer. Chapitre 5. Deux mois s'étaient écoulés. On touchait à septembre, et la fortune rapide que Duroy avait espérée lui semblait bien lente à venir. Il s'inquiétait surtout de la médiocrité morale de sa situation, et ne voyait point par quelle voie il escaladerait les hauteurs où l'on trouve la considération, la puissance et l'argent. Il se sentait enfermé dans ce métier médiocre de reporter, muré là-dedans à n'en pouvoir sortir. On l'appréciait, mais on l'estimait selon son rang. Forestier même, à qui il rendait 1000 services, ne l'invitait plus à dîner, le traitait en tout comme un inférieur, bien qu'il le tutoyât comme un ami. De temps en temps, il est vrai, Duroy, saisissant une occasion, plaçait un bout d'article,
et ayant acquis par ses échos une souplesse de plume et un tact qui lui manquait lorsqu'il avait écrit sa seconde chronique sur l'Algérie, il ne courait plus aucun risque de voir refuser ses actualités. Mais de là à faire ses chroniques au gré de sa fantaisie, ou à traiter en juge les questions politiques, il y avait autant de différence qu'à conduire dans les avenues du bois étant cocher ou à conduire étant maître. Ce qui l'humiliait surtout, c'était de sentir fermées les portes du monde, de n'avoir pas de relations à traiter en égal, de ne pas entrer dans l'intimité des femmes, bien que plusieurs actrices connues l'eussent parfois accueilli avec une familiarité intéressée. Il savait d'ailleurs, par expérience, qu'elles éprouvaient pour lui, toutes, mondaines ou cabotines, un entraînement singulier, une sympathie instantanée, et il ressentait, de ne point connaître celle dont pourrait dépendre son avenir, une impatience de cheval entravé. Bien souvent, il avait songé à faire une visite à Madame Forestier, mais la pensée de leur dernière rencontre l'arrêtait, l'humiliait, et il attendait en outre d'y être engagé par le mari. Alors, le souvenir lui vint de Madame de Marelle, et se rappelant qu'elle l'avait prié de la venir voir, il se présenta chez elle un après-midi qu'il n'avait rien à faire. « J'y suis toujours jusqu'à 3 heures, avait-elle dit. Il sonnait à sa porte à 2h30. Elle habitait rue de Verneuil, au 4e. Au bruit du timbre, une bonne vint ouvrir, une petite servante dépeignée qui nouait son bonnet en répondant « Oui, madame est là, mais je ne sais pas si elle est levée. » Et elle poussa la porte du salon, qui n'était point fermée. Duroy entra. La pièce était assez grande, peu meublée et d'aspect négligé. Les fauteuils, défraîchis et vieux, s'alignaient le long des murs, selon l'ordre établi par la domestique, car on ne sentait en rien le soin élégant d'une femme qui aime le chez-soi. 4 pauvres tableaux représentant une barque sur un fleuve, un navire sur la mer, un moulin dans une plaine et un bûcheron dans un bois pendaient au milieu des 4 panneaux, au bout de cordons inégaux, et tous les 4 accrochés de travers. On devinait que depuis longtemps, il restait penché ainsi, sous l'œil négligent d'une indifférente. Duroy s'assit et attendit. Il attendit longtemps. Puis une porte s'ouvrit, et Madame de Marelle entra en courant, vêtue d'un peignoir japonais en soie rose où étaient brodés des paysages d'or, des fleurs bleues et des oiseaux blancs. Et elle s'écria « Figurez-vous que j'étais encore couchée. Que c'est gentil à vous de venir me voir. J'étais persuadée que vous m'aviez oublié. » Elle tendit ses 2 mains d'un geste ravi, et Duroy, que l'aspect médiocre de l'appartement mettait à son aise, les ayant prises, en baisa une, comme il avait vu faire à Norbert de Varenne. Elle le pria de s'asseoir, puis, le regardant des pieds à la tête, « Comme vous êtes changé, vous avez gagné de l'air. Paris vous fait du bien. Allons, racontez-moi les nouvelles. » Et ils se mirent à bavarder tout de suite, comme s'ils eussent été d'anciennes connaissances, sentant naître entre eux une familiarité instantanée, sentant s'établir un de ces courants de confiance, d'intimité et d'affection qui font amis, en 5 minutes, 2 êtres de même caractère et de même race. Tout à coup, la jeune femme s'interrompit, et s'étonnant, « C'est drôle comme je suis avec vous. Il me semble que je vous connais depuis 10 ans. Nous deviendrons sans doute bons camarades, voulez-vous » Il répondit « Mais certainement », avec un sourire qui en disait plus. Il la trouvait tout à fait tentante, dans son peignoir éclatant et doux, moins fine que l'autre dans son peignoir blanc, moins chatte, moins délicate, mais plus excitante, plus poivrée. Quand il sentait près de lui Madame Forestier, avec son sourire immobile et gracieux qui attirait et arrêtait en même temps, qui semblait dire « Vous me plaisez » et aussi « Prenez garde », dont on ne comprenait jamais le sens véritable,
Il éprouvait surtout le désir de se coucher à ses pieds, ou de baiser la fine dentelle de son corsage et d'aspirer lentement l'air chaud et parfumé qui devait sortir de là, glissant entre les seins. Auprès de madame de Marelle, il sentait en lui un désir plus brutal, plus précis, un désir qui frémissait dans ses mains devant les contours soulevés de la soie légère. Elle parlait toujours, semant en chaque phrase cet esprit facile dont elle avait pris l'habitude, comme un ouvrier saisit le tour de main qu'il faut pour accomplir une besogne réputée difficile et dont s'étonnent les autres. Il l'écoutait, pensant « C'est bon à retenir tout ça. On écrirait des chroniques parisiennes charmantes en la faisant bavarder sur les événements du jour. Mais on frappa doucement, tout doucement, à la porte par laquelle elle était venue, et elle cria « Tu peux entrer, mignonne !» La petite fille parut, alla droit à Duroy, et lui tendit la main. La mère, étonnée, murmura « Mais c'est une conquête, je ne la reconnais plus !» Le jeune homme, ayant embrassé l'enfant, la fit asseoir à côté de lui, et lui posa, avec un air sérieux, des questions gentilles sur ce qu'elle avait fait depuis qu'ils ne s'étaient vus. Elle répondait de sa petite voix de flûte, avec son air grave de grande personne. La pendule sonna 3 heures. Le journaliste se leva. « Venez souvent ?» demanda madame de Marelle. « Nous bavarderons comme aujourd'hui. Vous me ferez toujours plaisir. Mais pourquoi ne vous voit-on plus chez les forestiers ?» Il répondit « Oh, pour rien. J'ai eu beaucoup à faire. J'espère bien que nous nous y retrouverons un de ces jours. » Et il sortit, le cœur plein d'espoir, sans savoir pourquoi. Il ne parla pas à Forestier de cette visite, mais il en garda le souvenir les jours suivants. Plus que le souvenir, une sorte de sensation de la présence irréelle et persistante de cette femme. Il lui semblait avoir pris quelque chose d'elle, l'image de son corps restée dans ses yeux et la saveur de son être moral restée en son cœur. Il demeurait sous l'obsession de son image, comme il arrive quelquefois quand on a passé des heures charmantes auprès d'un être. On dirait qu'on subit une possession étrange, intime, confuse, troublante et exquise, parce qu'elle est mystérieuse. Il fit une seconde visite au bout de quelques jours. La bonne l'introduisit dans le salon, et Laurine parut aussitôt. Elle tendit non plus sa main, mais son front, et dit « Maman m'a chargé de vous prier de l'attendre. Elle en a pour un quart d'heure, parce qu'elle n'est pas habillée. Je vous tiendrai compagnie. » Duroy, qu'amusaient les manières cérémonieuses de la fillette, répondit « Parfaitement, mademoiselle. Je serai enchanté de passer un quart d'heure avec vous. Mais je vous préviens que je ne suis pas sérieux du tout, moi. Je joue toute la journée. Je vous propose donc de faire une partie de chat perché. » La gamine demeura saisie, puis elle sourit, comme aurait fait une femme, de cette idée qui la choquait un peu et l'étonnait aussi, et elle murmura « Les appartements ne sont pas faits pour jouer ?» Il reprit « Ça m'est égal, moi je joue partout. Allons, attrapez-moi !» Et il se mit à tourner autour de la table, en l'excitant à le poursuivre, tandis qu'elle s'en venait derrière lui, souriant toujours, avec une sorte de condescendance polie, et tendant parfois la main pour le toucher, mais sans s'abandonner jusqu'à courir. Il s'arrêtait, se baissait, et lorsqu'elle approchait, de son petit pas hésitant, il sautait en l'air comme les diables enfermés en des boîtes, puis il s'élançait d'une enjambée à l'autre bout du salon. Elle trouvait ça drôle, finissait par rire, et, s'animant, commençait à trottiner derrière lui, avec de légers cris joyeux et craintifs, quand elle avait cru le saisir. Il déplaçait les chaises, en faisait des obstacles, la forçait à pivoter pendant 1 minute, autour de la même, puis, quittant celle-là, en saisissait une autre. Laurine courait maintenant, s'abandonnait tout à fait au plaisir de ce jeu nouveau, et, la figure rose, elle se précipitait d'un grand élan d'enfant ravi à chacune des fuites, à chacune des ruses, à chacune des feintes de son compagnon. Brusquement,
Comme elle s'imaginait l'atteindre, il la saisit dans ses bras et, l'élevant jusqu'au plafond, il cria « Chat perché !» La fillette, enchantée, agitait ses jambes pour s'échapper et riait de tout son cœur. Madame de Marelle entra et, stupéfaite, « Oh, Laurine! Laurine qui joue! Vous êtes un ensorceleur, monsieur !» Il reposa par terre la gamine, baisa la main de la mère, et ils s'assirent, l'enfant entre eux. Ils voulurent causer, mais Laurine, grisée, si muette d'ordinaire, parlait tout le temps, et il fallut l'envoyer à sa chambre. Elle obéit sans répondre, mais avec des larmes dans les yeux. Dès qu'ils furent seuls, Madame de Marelle baissa la voix. « Vous ne savez pas, j'ai un grand projet, et j'ai pensé à vous. Voilà, comme je dîne toutes les semaines chez les Forestiers, je leur rends ça de temps en temps dans un restaurant. Moi, je n'aime pas avoir du monde chez moi. Je ne suis pas organisé pour ça. Et d'ailleurs, je n'entends rien aux choses de la maison, rien à la cuisine, rien à rien. J'aime vivre à la diable. Donc, je les reçois de temps en temps au restaurant. Mais ça n'est pas gai quand nous ne sommes que nous trois. Et mes connaissances à moi ne vont guère avec eux. Je vous dis ça pour vous expliquer une invitation peu régulière. Vous comprenez, n'est-ce pas, que je vous demande d'être des nôtres samedi, au Café Riche, 7h30. Vous connaissez la maison ? Il accepta avec bonheur. Elle reprit. Nous serons tous les 4 seulement, une vraie partie carrée. C'est très amusant ces petites fêtes-là, pour nous autres femmes qui n'y sommes pas habituées. Elle portait une robe marron foncé qui moulait sa taille, ses hanches, sa gorge, ses bras d'une façon provocante et coquette, et Duroy éprouvait un étonnement confus, presque une gêne dont il ne saisissait pas bien la cause du désaccord de cette élégance soignée et raffinée avec l'insouci visible pour le logis qu'elle habitait. Tout ce qui vêtait son corps, tout ce qui touchait intimement et directement sa chair, était délicat et fin, mais ce qui l'entourait ne lui importait plus. Il la quitta, gardant, comme l'autre fois, la sensation de sa présence continuée dans une sorte d'hallucination de ses sens. Et il attendit le jour du dîner avec une impatience grandissante. Ayant loué pour la seconde fois un habit noir, ses moyens ne lui permettant point encore d'acheter un costume de soirée, il arriva le premier au rendez-vous, quelques minutes avant l'heure. On le fit monter au second étage et on l'introduisit dans un petit salon de restaurant, tendu de rouge et ouvrant sur le boulevard son unique fenêtre. Une table carrée de 4 couverts étalait sa nappe blanche si luisante qu'elle semblait vernie, et les verres, l'argenterie, le réchaud brillaient gaiement sous la flamme de 12 bougies portées par 2 hauts candélabres. Au dehors, on apercevait une grande tache d'un vert clair que faisaient les feuilles d'un arbre éclairé par la lumière vive des cabinets particuliers. Duroy s'assit sur un canapé très bas, rouge comme les tentures des murs, et dont les ressorts fatigués s'enfonçant sous lui donnèrent la sensation de tomber dans un trou. Il entendait dans toute cette vaste maison une rumeur confuse. Ce bruissement des grands restaurants fait du bruit des vaisselles et des argenteries heurtées, du bruit des pas rapides des garçons, adouci par le tapis des corridors, du bruit des portes un moment ouvertes, et qui laisse échapper le son des voix de tous ces étroits salons où sont enfermés des gens qui dînent. Forestier entra et lui serra la main avec une familiarité cordiale qu'il ne lui témoignait jamais dans les bureaux de la vie française. « Ces 2 dames vont arriver ensemble, dit-il. C'est très gentil, ces dîners-là. » Puis il regarda la table, fit éteindre tout à fait un bec de gaz qui brûlait en veilleuse, ferma un battant de la fenêtre à cause du courant d'air, et choisit sa place bien à l'abri en déclarant « Mais il faut que je fasse grande attention. J'ai été mieux pendant 1 mois et me voici repris depuis quelques jours. J'aurais attrapé froid mardi en sortant du théâtre. » On ouvrit la porte et les 2 jeunes femmes parurent, suivies d'un maître d'hôtel,
voilée, cachée, discrète, avec cette allure de mystère charmant qu'elle prenne en ces endroits où les voisinages et les rencontres sont suspects. Comme Duroy saluait Madame Forestier, elle le gronda fort de n'être pas revenu la voir, puis elle ajouta avec un sourire vers son amie « C'est ça, vous me préférez Madame de Marelle. Vous trouvez bien le temps pour elle. » Puis on s'assit, et le maître d'hôtel, ayant présenté à Forestier la carte des vins, Madame de Marelle s'écria « Donnez à ces messieurs ce qu'ils voudront. Quant à nous, du champagne frappé, du meilleur, du champagne doux par exemple, rien autre chose. » Et l'homme étant sorti, elle annonça avec un rire excité « Je veux me pocharder ce soir. Nous allons faire une noce, une vraie noce. » Forestier, qui paraissait n'avoir point entendu, demanda « Cela ne vous ferait-il rien qu'on fermât la fenêtre ? J'ai la poitrine un peu prise depuis quelques jours. » « Non, rien du tout. » Il alla donc pousser le battant, resté entr'ouvert, et il revint s'asseoir, avec un visage rasséréné, tranquillisé. Sa femme ne disait rien, paraissait absorbée, et, les yeux baissés vers la table, elle souriait au verre, de ce sourire vague qui semble promettre toujours pour ne jamais tenir. Les huîtres d'Ostende furent apportées, mignonnes et grasses, semblables à de petites oreilles enfermées en des coquilles, et fondant entre le palais et la langue, ainsi que des bonbons salés. Puis, après le potage, on servit une truite rose, comme de la chair de jeune fille, et les convives commencèrent à causer. On parla d'abord d'un cancan qui courait les rues, l'histoire d'une femme du monde, surprise par un ami de son mari, soupant avec un prince étranger en cabinet particulier. Forestier riait beaucoup de l'aventure. Les deux femmes déclaraient que le bavard indiscret n'était qu'un goujat et qu'un lâche. Duroy fut de leur avis et proclama bien haut qu'un homme a le devoir d'apporter en ces sortes d'affaires, qu'il soit acteur, confident ou simplement témoin, un silence de tombeau. Il ajouta « Comme la vie serait pleine de choses charmantes, si nous pouvions compter sur la discrétion absolue les uns des autres. » Ce qui arrête souvent, bien souvent, presque toujours les femmes, c'est la peur du secret dévoilé. Puis il ajouta, souriant, « Voyons, n'est-ce pas vrai? Combien y en a-t-il qui s'abandonneraient à un rapide désir, au caprice brusque et violent d'une heure, à une fantaisie d'amour, si elle ne craignait de payer par un scandale irrémédiable et par des larmes douloureuses un court et léger bonheur? » Il parlait avec une conviction contagieuse, comme s'il avait plaidé une cause, sa cause, comme s'il eût dit « Ce n'est pas avec moi qu'on aurait à craindre de pareils dangers. Essayez pour voir. » Elles le contemplaient toutes les deux, l'approuvant du regard, trouvant qu'il parlait bien et juste, confessant par leur silence ami que leur morale flexible de Parisienne n'aurait pas tenu longtemps devant la certitude du secret. Et Forestier, presque couché sur le canapé, une jambe repliée sous lui, la serviette glissée dans son gilet pour ne point maculer son habit, déclara tout à coup, avec un rire convaincu de sceptique, « Sacristi, oui, on s'en payerait si on était sûr du silence. Bigre la bigre, les pauvres maris. » Et on se mit à parler d'amour. Sans l'admettre éternel, Duroy le comprenait durable, créant un lien, une amitié tendre, une confiance. L'union des sens n'était qu'un sceau à l'union des cœurs. Mais il s'indignait des jalousies harcelantes, des drames, des scènes, des misères qui, presque toujours, accompagnent les ruptures. Quand il se tut, Madame de Marelle soupira « Oui, c'est la seule bonne chose de la vie. Et nous la gâtons souvent par des exigences impossibles. » Madame Forestier, qui jouait avec un couteau, ajouta « Oui, oui, c'est bon d'être aimé. » Et elle semblait pousser plus loin son rêve, songer à des choses qu'elle n'osait point dire.
et comme la première entrée n'arrivait pas, il buvait de temps en temps une gorgée de champagne, en grignotant des croûtes arrachées sur le dos des petits pains ronds. Et la pensée de l'amour, lente et envahissante, entrait en eux, enivrait peu à peu leur âme comme le vin clair, tombait goutte à goutte en leur gorge, échauffait leur sang et troublait leur esprit. On apporta des côtelettes d'agneau, tendres, légères, couchées sur un lit épais et menu de pointes d'asperges. « Bigre, la bonne chose !» s'écria Forestier, et il mangeait avec lenteur, savourant la viande fine et le légume onctueux comme une crème. Duroy reprit: « Moi, quand j'aime une femme, tout disparaît du monde autour d'elle. » Il disait cela avec conviction, s'exaltant à la pensée de cette jouissance d'amour, dans le bien-être de la jouissance de table qu'il goûtait. Madame Forestier murmura, avec son air de n'y point toucher: « Il n'y a pas de bonheur comparable à la première pression des mains, quand l'une demande « M'aimez-vous » et quand l'autre répond « Oui, je t'aime ». Madame de Marelle, qui venait de vider d'un trait une nouvelle flûte de champagne, dit gaiement, en reposant son verre: « Moi, je suis moins platonique. » Et chacun se mit à ricaner, l'œil allumé, en approuvant cette parole. Forestier s'étendit sur le canapé, ouvrit les bras, les appuya sur des coussins et, d'un ton sérieux: « Cette franchise vous honore et prouve que vous êtes une femme pratique. Mais peut-on vous demander quelle est l'opinion de Monsieur de Marelle ?» Elle haussa les épaules lentement, avec un dédain infini, prolongé, puis d'une voix nette: « Monsieur de Marelle n'a pas d'opinion en cette matière. Il n'a que des abstentions. » Et la causerie, descendant des théories élevées sur la tendresse, entra dans le jardin fleuri des polissonneries distinguées. Ce fut le moment des sous-entendus adroits, des voiles levés par des mots, comme on lève des jupes, le moment des ruses de langage, des audaces habiles et déguisées, de toutes les hypocrisies impudiques, de la phrase qui montre des images dévêtues avec des expressions couvertes, qui fait passer dans l'œil et dans l'esprit la vision rapide de tout ce qu'on ne peut pas dire, et permet aux gens du monde une sorte d'amour subtil et mystérieux, une sorte de contact impur des pensées par l'évocation simultanée, troublante et sensuelle comme une étreinte de toutes les choses secrètes, honteuses et désirées de l'enlacement. On avait apporté le rôti, des perdreaux flanqués de caille, puis des petits pois, puis une terrine de foie gras accompagnée d'une salade aux feuilles dentelées, emplissant comme une mousse verte un grand saladier en forme de cuvette. Ils avaient mangé de tout cela sans y goûter, sans s'en douter, uniquement préoccupés de ce qu'ils disaient, plongés dans un bain d'amour. Les deux femmes, maintenant, en lançaient de roides. Madame de Marelle avec une audace naturelle qui ressemblait à une provocation. Madame Forestier avec une réserve charmante, une pudeur dans le ton, dans la voix, dans le sourire, dans toute l'allure, qui soulignait, en ayant l'air de les atténuer, les choses hardies sorties de sa bouche. Forestier, tout à fait vautré sur les coussins, riait, buvait, mangeait sans cesse, et jetait parfois une parole tellement osée ou tellement crue que les femmes, un peu choquées par la forme et pour la forme, prenaient un petit air gêné qui durait 2 ou 3 secondes. Quand il avait lâché quelques polissonneries trop grosses, il ajoutait « Vous allez bien, mes enfants? Si vous continuez comme ça, vous finirez par faire des bêtises. » Le dessert vint, puis le café, et les liqueurs versèrent dans les esprits excités un trouble plus lourd et plus chaud. Comme elle l'avait annoncé en se mettant à table, Madame de Marelle était pocharde, et elle le reconnaissait, avec une grâce gaie et bavarde de femme qui accentue, pour amuser ses convives, une pointe d'ivresse très réelle. Madame Forestier se taisait maintenant,
par prudence peut-être, et Duroy, se sentant trop allumé pour ne pas se compromettre, gardait une réserve habile. On alluma des cigarettes, et Forestier, tout à coup, se mit à tousser. Ce fut une quinte terrible, qui lui déchirait la gorge, et la face rouge, le front en sueur, il étouffait dans sa serviette. Lorsque la crise fut calmée, il grogna d'un air furieux. « Ça ne me vaut rien, ces parties-là. C'est stupide !» Toute sa bonne humeur avait disparu dans la terreur du mal qui hantait sa pensée. « Rentrons chez nous, dit-il. » Madame de Marelle sonna le garçon et demanda l'addition. On la lui apporta presque aussitôt. Elle essaya de la lire, mais les chiffres tournaient devant ses yeux, et elle passa le papier à Duroy. « Tenez, payez pour moi, je n'y vois plus, je suis trop grise. » Et elle lui jeta en même temps sa bourse dans les mains. Le total montait à 130 francs. Duroy contrôla et vérifia la note, puis donna 2 billets et reprit la monnaie en demandant à mi-voix « Combien faut-il laisser au garçon ?»« Ce que vous voudrez, je ne sais pas. » Il mit 5 francs sur l'assiette, puis rendit la bourse à la jeune femme en lui disant « Voulez-vous que je vous reconduise à votre porte ?»« Mais certainement, je suis incapable de retrouver mon adresse. » On serra les mains des Forestiers, et Duroy se trouva seul avec madame de Marelle dans un fiacre qui roulait. Il la sentait contre lui, si près, enfermé avec lui dans cette boîte noire, qu'éclairaient brusquement, pendant un instant, les becs de gaz des trottoirs. Il sentait à travers sa manche la chaleur de son épaule, et il ne trouvait rien à lui dire, absolument rien, ayant l'esprit paralysé par le désir impérieux de la saisir dans ses bras. « Si j'osais, que ferait-elle » pensait-il. Et le souvenir de toutes les polissonneries chuchotées pendant le dîner l'enhardissait, mais la peur du scandale le retenait en même temps. Elle ne disait rien non plus, immobile, enfoncée en son coin. Il eût pensé qu'elle dormait s'il n'avait vu briller ses yeux chaque fois qu'un rayon de lumière pénétrait dans la voiture. Que pensait-elle? Il sentait bien qu'il ne fallait point parler, qu'un mot, un seul mot, rompant le silence, emporterait ses chances. Mais l'audace lui manquait, l'audace de l'action brusque et brutale. Tout à coup, il sentit remuer son pied. Elle avait fait un mouvement sec, nerveux, d'impatience ou d'appel peut-être. Ce geste, presque insensible, lui fit courir, de la tête aux pieds, un grand frisson sur la peau, et, se tournant vivement, il se jeta sur elle, cherchant la bouche avec ses lèvres et la chair nue avec ses mains. Elle jeta un cri, un petit cri, voulut se dresser, se débattre, le repousser, puis elle céda, comme si la force lui eût manqué pour résister plus longtemps. Mais la voiture s'étant arrêtée bientôt devant la maison qu'elle habitait, Duroy, surpris, n'eut point à chercher des paroles passionnées pour la remercier, la bénir et lui exprimer son amour reconnaissant. Cependant, elle ne se levait pas, elle ne remuait point, étourdie par ce qui venait de se passer. Alors il craignit que le cocher n'eût des doutes, et il descendit le premier pour tendre la main à la jeune femme. Elle sortit enfin du fiacre, en trébuchant et sans prononcer une parole. Il sonna, et, comme la porte s'ouvrait, il demanda en tremblant « Quand vous reverrai-je » Elle murmura, si bas qu'il entendit à peine « Venez déjeuner avec moi demain ?» Et elle disparut dans l'ombre du vestibule, en repoussant le lourd battant qui fit un bruit de coups de canon. Il donna 100 sous au cocher et se mit à marcher devant lui, d'un pas rapide et triomphant, le cœur débordant de joie. Il en tenait une, enfin, une femme mariée, une femme du monde, du vrai monde, du monde parisien, comme ça avait été facile et inattendu.
Il s'était imaginé, jusque-là, que pour aborder et conquérir une de ces créatures tant désirées, il fallait des soins infinis, des attentes interminables, un siège habile fait de galanterie, de paroles d'amour, de soupirs et de cadeaux. Et voilà que tout d'un coup, à la moindre attaque, la première qu'il rencontrait s'abandonnait à lui, si vite qu'il en demeurait stupéfait. Elle était grise, pensait-il. Demain, ce sera une autre chanson. J'aurai les larmes. Cette idée l'inquiéta, puis il se dit « Ma foi, tant pis, maintenant que je la tiens, je saurais bien la garder. » Et, dans le mirage confus où s'égaraient ses espérances de grandeur, de succès, de renommée, de fortune et d'amour, il aperçut tout à coup, pareilles à ces guirlandes de figurantes qui se déroulent dans le ciel des apothéoses, une procession de femmes élégantes, riches, puissantes, qui passaient en souriant, pour disparaître l'une après l'autre au fond du nuage doré de ses rêves. Et son sommeil fut peuplé de visions. Il était un peu ému le lendemain, en montant l'escalier de Madame de Marelle. Comment allait-elle le recevoir? Et si elle ne le recevait pas? Si elle avait défendu l'entrée de sa demeure? Si elle racontait? Mais non, elle ne pouvait rien dire sans laisser deviner la vérité tout entière. Donc, il était maître de la situation. La petite bonne ouvrit la porte. Elle avait son visage ordinaire. Il se rassura, comme s'il se fût attendu à ce que la domestique lui montrât une figure bouleversée. Il demanda « Madame va bien ?» Elle répondit « Oui, monsieur, comme toujours. » Et elle le fit entrer dans le salon. Il alla droit à la cheminée pour constater l'état de ses cheveux et de sa toilette. Et il rajustait sa cravate devant la glace quand il aperçut dedans la jeune femme qui le regardait, debout sur le seuil de sa chambre. Il fit semblant de ne l'avoir point vue, et ils se considérèrent quelques secondes au fond du miroir, s'observant, s'épiant, avant de se trouver face à face. Il se retourna, elle n'avait point bougé et semblait attendre. Il s'élança, balbutiant « Comme je vous aime, comme je vous aime !» Elle ouvrit les bras et tomba sur sa poitrine. Puis, ayant levé la tête vers lui, ils s'embrassèrent longtemps. Il pensait « C'est plus facile que je n'aurais cru, ça va très bien !» Et leurs lèvres s'étant séparées, ils souriaient, sans dire un mot, en tâchant de mettre dans son regard une infinité d'amour. Elle aussi souriait, de ce sourire qu'elles ont pour offrir leur désir, leur consentement, leur volonté de se donner. Elle murmura « Nous sommes seuls. J'ai envoyé Laurine déjeuner chez une camarade. » Il soupira en lui baisant les poignets « Merci, je vous adore. » Alors, elle lui prit le bras, comme s'il eût été son mari, pour aller jusqu'au canapé où ils s'assirent côte à côte. Il lui fallait un début de causerie habile et séduisant. Ne le découvrant point à son gré, il balbutia « Alors, vous ne m'en voulez pas trop ?» Elle lui mit une main sur la bouche. « Tais-toi !» Ils demeurèrent silencieux, les regards mêlés, les doigts enlacés et brûlants. « Comme je vous désirais !» dit-il. Elle répéta « Tais-toi !» On entendait la bonne remuer les assiettes dans la salle derrière le mur. Il se leva. « Je ne veux pas rester si près de vous, je perdrai la tête. » La porte s'ouvrit. « Madame est servie. » Et il offrit son bras avec gravité. Ils déjeunèrent face à face, se regardant et se souriant sans cesse, occupés uniquement d'eux, tout enveloppés par le charme si doux d'une tendresse qui commence. Il mangeait sans savoir quoi. Il sentit un petit pied, qui rôdait sous la table. Il le prit entre les siens et l'y garda, le serrant de toute sa force. La bonne allait, venait, apportait et enlevait les plats d'un air nonchalant, sans paraître rien remarquer. Quand ils eurent fini de manger, ils rentrèrent dans le salon et reprirent leur place sur le canapé, côte à côte. Peu à peu, il se serrait contre elle, essayant de l'étreindre.
Mais elle le repoussait avec calme. « Prenez garde, on pourrait entrer. » Il murmura. « Quand pourrais-je vous voir bien seul pour vous dire comme je vous aime ?» Elle se pencha vers son oreille et prononça tout bas. « J'irai vous faire une petite visite chez vous, un de ces jours. » Il se sentit rougir. « C'est que, chez moi, c'est bien modeste. » Elle sourit. « Ça ne fait rien. C'est vous que j'irai voir, et non pas l'appartement. » Alors il la pressa pour savoir quand elle viendrait. Elle fixa un jour éloigné de la semaine suivante, et il la supplia d'avancer la date, avec des paroles balbutiées, des yeux luisants, en lui maniant et lui broyant les mains, le visage rouge, enfiévré, ravagé de ce désir impétueux qui suit les repas en tête à tête. Elle s'amusait de le voir l'implorer avec cette ardeur. Elle cédait un jour, de temps en temps, mais il répétait « Demain, dites, demain !» Elle y consentit à la fin. « Oui, demain. 5 heures ?» Il poussa un long soupir de joie, et ils causèrent presque tranquillement, avec des allures d'intimité, comme s'ils se fussent connus depuis 20 ans. Un coup de timbre les fit tressaillir, et d'une secousse, ils s'éloignèrent l'un de l'autre. Elle murmura « Ça doit être Laurine. » L'enfant parut, puis s'arrêta, interdite, puis courut vers du roi en battant des mains, transportée de plaisir en l'apercevant, et elle cria « Ah, belle amie !» Madame de Marelle se mit à rire. « Tiens, belle amie, Laurine vous a baptisé. C'est un bon petit nom d'amitié pour vous, ça. Moi aussi, je vous appellerai belle amie. » Il avait pris sur ses genoux la fillette, et il dut jouer avec elle à tous les petits jeux qu'il lui avait appris. Il se leva à 3h moins 20 pour se rendre au journal, et sur l'escalier, par la porte entr'ouverte, il murmura encore, du bout des lèvres, « Demain, 5 heures ?» La jeune femme répondit « Oui », d'un sourire, et disparut. Dès qu'il eut fini sa besogne journalière, il songea à la façon dont il arrangerait sa chambre pour recevoir sa maîtresse et dissimuler le mieux possible la pauvreté du local. Il eut l'idée d'épingler sur les murs de menus bibelots japonais, et il acheta pour 5 francs toute une collection de crépons, de petits éventails et de petits écrans, dont il cacha les taches trop visibles du papier. Il appliqua sur les vitres de la fenêtre des images transparentes représentant des bateaux sur des rivières, des vols d'oiseaux à travers des ciels rouges, des dames multicolores sur des balcons et des processions de petits bonshommes noirs dans des plaines remplies de neige. Son logis, grand tout juste pour y dormir et s'y asseoir, eut bientôt l'air de l'intérieur d'une lanterne de papier peint. Il jugea l'effet satisfaisant, et il passa la soirée à coller sur le plafond des oiseaux découpés dans des feuilles coloriées qui lui restaient. Puis il se coucha, bercé par le sifflet des trains. Il rentra de bonne heure le lendemain, portant un sac de gâteaux et une bouteille de madère achetée chez l'épicier. Il dut ressortir pour se procurer 2 assiettes et 2 verres, et il disposa cette collation sur sa table de toilette, dont le bois sale fut caché par une serviette, la cuvette et le pot à l'eau étant dissimulés par-dessous. Puis il attendit. Elle arriva vers 5h15, et, séduite par le papillonnement coloré des dessins, elle s'écria « Tiens, c'est gentil chez vous, mais il y a bien du monde dans l'escalier. » Il l'avait prise dans ses bras, et il baisait ses cheveux avec emportement entre le front et le chapeau, à travers le voile. 1h30 plus tard, il la reconduisit à la station de fiacre de la rue de Rome. Lorsqu'elle fut dans la voiture, il murmura « Mardi, à la même heure ?» Elle dit « À la même heure, mardi », et, comme la nuit était venue, elle attira sa tête dans la portière et le baisa sur les lèvres. Puis, le cocher ayant fouetté sa bête, elle cria « Adieu, belle amie !» et le vieux coupé s'en alla au trot fatigué d'un cheval blanc.
Pendant 3 semaines, Duroy reçut ainsi madame de Marelle tous les 2 ou 3 jours, tantôt le matin, tantôt le soir. Comme il l'attendait, un après-midi, un grand bruit dans l'escalier l'attira sur sa porte. Un enfant hurlait. Une voix furieuse, celle d'un homme, cria « Qu'est-ce qu'il a encore à gueuler, ce bougre-là » La voix glapissante et exaspérée d'une femme répondit « C'est cette sale cocotte qui vient chez le journaliste d'en haut, qui a renversé Nicolas sur le palier, comme si on devrait laisser des roulures comme ça, qui ne font seulement pas attention aux éléphants dans les escaliers. » Duroy, éperdu, se recula, car il entendait un rapide frôlement de jupe et un pas précipité gravissant l'étage au-dessous de lui. On frappa bientôt à sa porte qu'il venait de refermer. Il ouvrit, et madame de Marelle se jeta dans la chambre, essoufflée, affolée, balbutiant. « As-tu entendu ?» Il fit semblant de ne rien savoir. « Non. Quoi? Comme ils m'ont insulté? Qui ça? Les misérables qui habitent au-dessous. Mais non, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. » Elle se mit à sangloter, sans pouvoir prononcer un mot. Il dut la décoiffer, la délacer, l'étendre sur le lit, lui tapoter les tempes avec un linge mouillé. Elle suffoquait. Puis, quand son émotion se fut un peu calmée, toute sa colère indignée éclata. Elle voulait qu'il descendît tout de suite, qu'il se battît, qu'il les tuât. Il répétait « Mais ce sont des ouvriers, des rustres. Songe qu'il faudrait aller en justice, que tu pourrais être reconnu, arrêté, perdu. On ne se commet pas avec des gens comme ça. » Elle passa à une autre idée. « Comment ferons-nous maintenant? Moi, je ne peux pas rentrer ici. » Il répondit « C'est bien simple, je vais déménager. » Elle murmura « Oui, mais ce sera long. » Puis, tout d'un coup, elle imagina une combinaison et, rassérénée brusquement, « Non, écoute, j'ai trouvé, laisse-moi faire, ne t'occupe de rien, je t'enverrai un petit bleu demain matin. » Elle appelait des petits bleus les télégrammes fermés circulant dans Paris. Elle souriait maintenant, ravie de son invention qu'elle ne voulait pas révéler, et elle fit 1000 folies d'amour. Elle était bien émue, cependant, en redescendant l'escalier, et elle s'appuyait de toute sa force sur le bras de son amant, tant elle sentait fléchir ses jambes. Ils ne rencontrèrent personne. Comme il se levait tard, il était encore au lit le lendemain, vers 11 heures, quand le facteur du télégraphe lui apporta le petit bleu promis. Duroy l'ouvrit et lut « Rendez-vous tantôt, 5 heures, rue de Constantinople, 127. Tu te feras ouvrir l'appartement loué par monsieur Duroy. Claude t'embrasse. » À 5 heures précises, il entrait chez le concierge d'une grande maison meublée et demandait « C'est ici que monsieur Duroy a loué un appartement ?»« Oui, monsieur. »« Voulez-vous m'y conduire, s'il vous plaît ?» L'homme, habitué sans doute aux situations délicates où la prudence est nécessaire, le regardait dans les yeux, puis, choisissant dans la longue file de clés, « Vous êtes bien monsieur Duroy ?»« Mais oui, parfaitement. » Et il ouvrit un petit logement composé de 2 pièces et situé au rez-de-chaussée, en face de la loge. Le salon, tapissé de papier ramagé, assez frais, possédait un meuble d'acajou recouvert en reps verdâtre à dessins jaunes et un maigre tapis à fleurs, si mince que le pied sentait le bois par-dessous. La chambre à coucher était si exiguë que le lit l'emplissait aux 3/4. Il tenait le fond, allant d'un mur à l'autre, un grand lit de maison meublé, enveloppé de rideaux bleus et lourds, également en reps et écrasé sous un édredon de soie rouge, maculé de taches suspectes. Duroy, inquiet et mécontent, pensait « Ça va me coûter un argent fou, ce logis-là. Il va falloir que j'emprunte encore. » C'est idiot ce qu'elle a fait. La porte s'ouvrit, et Clotilde se précipita en coup de vent, avec un grand bruit de robe, les bras ouverts. Elle était enchantée. « Est-ce gentil, dis? Est-ce gentil? Et pas à monter? C'est sur la rue, au rez-de-chaussée. On peut entrer et sortir par la fenêtre sans que le concierge vous voie, comme nous nous aimerons là-dedans. »
et l'embrassait froidement, n'osant faire la question qui lui venait aux lèvres. Elle avait posé un gros paquet sur le guéridon, au milieu de la pièce. Elle l'ouvrit et en tira un savon, une bouteille d'eau de Lubin, une éponge, une boîte d'épingles à cheveux, un tire-bouton et un petit fer à friser pour ajuster les mèches de son front qu'elle défaisait toutes les fois. Et elle joua à l'installation, cherchant la place de chaque chose, s'amusant énormément. Elle parlait, tout en ouvrant les tiroirs. « Il faudra que j'apporte un peu de linge pour pouvoir en changer à l'occasion. Ce sera très commode. Si je reçois une averse par hasard, en faisant des courses, je viendrai me sécher ici. Nous aurons chacun notre clé, outre celle laissée dans la loge, pour le cas où nous oublierions les nôtres. J'ai loué pour 3 mois, à ton nom bien entendu, puisque je ne pouvais donner le mien. » Alors il demanda « Tu me diras quand il faudra payer. » Elle répondit simplement « Mais c'est payé, mon chéri. » Il reprit « Alors c'est à toi que je le dois. »« Mais non, mon chat, ça ne te regarde pas. C'est moi qui veux faire cette petite folie. » Il eut l'air de se fâcher. « Ah mais non, par exemple, je ne le permettrai point. » Elle vint à lui, suppliante, et posant les mains sur ses épaules, « Je t'en prie, Georges, ça me fera tant de plaisir, que ce soit à moi, notre nid, rien qu'à moi. Ça ne peut pas te froisser. En quoi? Je voudrais apporter ça dans notre amour. Dis que tu veux bien, mon petit Géo, dis que tu veux bien. » Elle implorait du regard, de la lèvre, de tout son être. Il se fit prier, refusant avec des mines irritées, puis il céda, trouvant cela juste, au fond. Et quand elle fut partie, il murmura, en se frottant les mains et sans chercher dans les replis de son cœur, d'où lui venait ce jour-là cette opinion « Elle est gentille tout de même ». Il reçut, quelques jours plus tard, un autre petit bleu qui lui disait « Mon mari arrive ce soir, après 6 semaines d'inspection. Nous aurons donc relâche 8 jours. Quelle corvée, mon chéri! Taclos, du roi, demeura stupéfait. Il ne songeait vraiment plus qu'elle était mariée. Voilà un homme dont il aurait voulu voir la tête rien qu'une fois pour le connaître. Il attendit avec patience, cependant, le départ de l'époux. Mais il passa aux Folies Bergères 2 soirées qui se terminèrent chez Rachel. Puis, un matin, nouveau télégramme contenant 4 mots. Tantôt, 5 heures. Clos. Ils arrivèrent tous les deux en avance au rendez-vous. Elle se jeta dans ses bras avec un grand élan d'amour, le baisant passionnément à travers le visage. Puis elle lui dit « Si tu veux, quand nous nous serons bien aimés, tu m'emmèneras dîner quelque part. Je me suis faite libre. » On était justement au commencement du mois, et bien que son traitement fût escompté longtemps d'avance, et qu'il vécût au jour le jour d'argent cueilli de tous les côtés, Duroy se trouvait par hasard en fonds, et il fut content d'avoir l'occasion de dépenser quelque chose pour elle. Il répondit « Mais oui, ma chérie, où tu voudras. » Ils partirent donc vers 7 heures et gagnèrent le boulevard extérieur. Elle s'appuyait fortement sur lui et lui disait dans l'oreille « Si tu savais comme je suis contente de sortir à ton bras, comme j'aime te sentir contre moi. » Il demanda « Veux-tu aller chez le père Latuile ?» Elle répondit « Oh non, c'est trop chic. Je voudrais quelque chose de drôle, de commun, comme un restaurant où vont les employés et les ouvrières. J'adore les parties dans les guinguettes. Oh, si nous avions pu aller à la campagne !» Comme ils ne connaissaient rien dans ce genre, dans le quartier, ils errèrent le long du boulevard et ils finirent par entrer chez un marchand de vin qui donnait à manger dans une salle à part. Elle avait vu, à travers la vitre, 2 fillettes en cheveux, attablées en face de 2 militaires. 3 cochers de fiacre dînaient dans le fond de la pièce, étroite et longue, et un personnage, impossible à classer dans aucune profession, fumait sa pipe, les jambes allongées, les mains dans la ceinture de sa culotte, étendu sur sa chaise et la tête renversée en arrière par-dessus la barre.
Sa jaquette semblait un musée de taches, et, dans les poches gonflées comme des ventres, on apercevait le goulot d'une bouteille, un morceau de pain, un paquet enveloppé dans un journal, et un bout de ficelle qui pendait. Il avait des cheveux épais, crépus, mêlés, gris de saleté, et sa casquette était par terre, sous sa chaise. L'entrée de Clotilde fit sensation par l'élégance de sa toilette. Les deux couples cessèrent de chuchoter, les trois cochers cessèrent de discuter, et le particulier qui fumait, ayant ôté sa pipe de sa bouche et craché devant lui, regarda en tournant un peu la tête. Madame de Marelle murmura « C'est très gentil, nous serons très bien. Une autre fois, je m'habillerai en ouvrière. » Et elle s'assit, sans embarras et sans dégoût, en face de la table de bois vernie par la graisse des nourritures, lavée par les boissons répandues et torchée d'un coup de serviette par le garçon. Du roi, un peu gêné, un peu honteux, cherchait une patère pour y pendre son haut chapeau. N'en trouvant point, il le déposa sur une chaise. Ils mangèrent un ragoût de mouton, une tranche de gigot et une salade. Clotilde répétait « Moi, j'adore ça. J'ai des goûts canailles. Je m'amuse mieux ici qu'au café anglais. » Puis elle dit « Si tu veux me faire tout à fait plaisir, tu me mèneras dans un bastringue. J'en connais un très drôle près d'ici, qu'on appelle la Reine Blanche. » Du roi, surpris, demanda « Qui est-ce qui t'a mené là ?» Il la regardait, et il la vit rougir, un peu troublée, comme si cette question brusque eût éveillé en elle un souvenir délicat. Après une de ces hésitations féminines, si courtes qu'il les faut deviner, elle répondit « C'est un ami ?» Puis, après un silence, elle ajouta « Qui est mort ?» Et elle baissa les yeux avec une tristesse bien naturelle. Et du roi, pour la première fois, songea à tout ce qu'il ne savait point dans la vie passée de cette femme. Et il rêva. Certes, elle avait eu des amants déjà, mais de quelle sorte? De quel monde? Une vague jalousie, une sorte d'inimitié s'éveillait en lui contre elle. Une inimitié pour tout ce qu'il ignorait, pour tout ce qui ne lui avait point appartenu dans ce cœur et dans cette existence. Il la regardait, irrité du mystère enfermé dans cette tête jolie et muette, et qui songeait, en ce moment-là même peut-être, à l'autre, aux autres, avec des regrets, comme il eût aimé regarder dans ce souvenir. Y fouiller et tout savoir, tout connaître. Elle répéta « Veux-tu me conduire à la Reine Blanche? Ce serait une fête complète. » Il pensa « Bah, qu'importe le passé. Je suis bien bête de me troubler de ça. » Et, souriant, il répondit « Mais certainement, ma chérie. » Et, lorsqu'ils furent dans la rue, elle reprit tout bas, avec ce ton mystérieux dont on fait les confidences. « Je n'osais point te demander ça jusqu'ici, mais tu ne te figures pas comme j'aime ces escapades de garçons dans tous ces endroits où les femmes ne vont pas. Pendant le carnaval, je m'habillerai en collégien. Je suis drôle comme tout en collégien. » Quand ils pénétrèrent dans la salle de bal, elle se serra contre lui, effrayée et contente, regardant d'un œil ravi les filles et les souteneurs. Et, de temps en temps, comme pour se rassurer contre un danger possible, elle disait, en apercevant un municipal grave et immobile, « Voilà un agent qui a l'air solide. » Au bout d'un quart d'heure, elle en eut assez, et il la reconduisit chez elle. Alors commença une série d'excursions dans tous les endroits louches où s'amuse le peuple. Et du roi découvrit dans sa maîtresse un goût passionné pour ce vagabondage d'étudiants en goguette. Elle arrivait au rendez-vous habituel, vêtue d'une robe de toile, la tête couverte d'un bonnet de soubrette de vaudeville, et, malgré la simplicité élégante et cherchée de la toilette, elle gardait ses bagues, ses bracelets et ses boucles d'oreilles en brillants,
en donnant cette raison quand il la suppliait de les ôter. « Baf, on croira que ce sont des bijoux du Rhin. » Elle se jugeait admirablement déguisée, et, bien qu'elle fût en réalité cachée à la façon des autruches, elle allait dans les tavernes les plus malfamées. Elle avait voulu que Duroy s'habillât en ouvrier, mais il résista et garda sa tenue correcte de boulevardier sans vouloir même changer son haut chapeau contre un chapeau de feutre mou. Elle s'était consolée de son obstination par ce raisonnement. « On pense que je suis une femme de chambre, en bonne fortune avec un jeune homme du monde ?» Et elle trouvait délicieuse cette comédie. Ils entraient ainsi dans les caboulots populaires et allaient s'asseoir au fond du bouge enfumé, sur des chaises boiteuses, devant une vieille table de bois. Un nuage de fumée âcre, où restait une odeur de poisson frit du dîner, emplissait la salle. Des hommes en blouse gueulaient en buvant des petits verres, et le garçon, étonné, dévisageait ce couple étrange, en posant devant lui 2 cerises à l'eau-de-vie. Elle, tremblante, apeurée et ravie, se mettait à boire le jus rouge des fruits, à petits coups, en regardant autour d'elle d'un œil inquiet et allumé. Chaque cerise avalée lui donnait la sensation d'une faute commise, chaque goutte du liquide brûlant et poivré, descendant en sa gorge, lui procurait un plaisir âcre, la joie d'une jouissance scélérate et défendue. Puis elle disait à mi-voix « Allons-nous-en » et il partait. Elle filait vivement, la tête basse, d'un pas menu, d'un pas d'actrice qui quitte la scène, entre les buveurs accoudés aux tables qui la regardaient passer d'un œil soupçonneux et mécontent, et quand elle avait franchi la porte, elle poussait un grand soupir, comme si elle venait d'échapper à quelque terrible danger. Quelquefois, elle demandait à Duroy, en frissonnant, « Si on m'injuriait dans ces endroits-là, qu'est-ce que tu ferais ?» Il répondait d'un ton crâne, « Je te défendrais, parbleu !» Et elle lui serrait le bras avec bonheur, avec le désir confus, peut-être, d'être injuriée et défendue, de voir des hommes se battre pour elle, même ces hommes-là, avec son bien-aimé. Mais ces excursions, se renouvelant 2 ou 3 fois par semaine, commençaient à fatiguer Duroy, qui avait grand mal d'ailleurs depuis quelque temps à se procurer le demi-louis qu'il lui fallait pour payer la voiture et les consommations. Il vivait maintenant avec une peine infinie, avec plus de peine qu'au jour où il était employé du Nord, car, ayant dépensé largement, sans compter, pendant ses premiers mois de journalisme, avec l'espoir constant de gagner de grosses sommes le lendemain, il avait épuisé toutes ses ressources et tous les moyens de se procurer de l'argent. Un procédé fort simple, celui d'emprunter à la caisse, s'était trouvé bien vite usé, et il devait déjà au journal 4 mois de son traitement, plus 600 francs sur ses lignes. Il devait en outre 100 francs à Forestier, 300 francs à Jacques Rival, qui avait la bourse large, et il était rongé par une multitude de petites dettes inavouables de 20 francs ou de 100 sous. Saint-Potin, consulté sur les méthodes à employer pour trouver encore 100 francs, n'avait découvert aucun expédient, bien qu'il fût un homme d'invention. Et Duroy s'exaspérait de cette misère, plus sensible maintenant qu'autrefois, parce qu'il avait plus de besoins. Une colère sourde contre tout le monde couvait en lui, et une irritation incessante qui se manifestait à tout propos, à tout moment, pour les causes les plus futiles. Il se demandait parfois comment il avait fait pour dépenser une moyenne de 1000 livres par mois, sans aucun excès ni aucune fantaisie. Et il constatait qu'en additionnant un déjeuner de 8 francs avec un dîner de 12, pris dans un grand café quelconque du boulevard, il arrivait tout de suite à 1 louis, qui, joint à une dizaine de francs d'argent de poche, de cet argent qui coule sans qu'on sache comment, formait un total de 30 francs. Or, 30 francs par jour donne 900 francs à la fin du mois. Et il ne comptait pas là-dedans tous les frais d'habillement, de chaussures, de linge, de blanchissage, etc. Donc, le 14 décembre, il se trouva sans un sou dans sa poche et sans un moyen dans l'esprit pour obtenir quelque monnaie.
Il fit comme il l'avait fait souvent jadis. Il ne déjeuna point, et il passa l'après-midi au journal à travailler, rageant et préoccupé. Vers 4 heures, il reçut un petit bleu de sa maîtresse qui lui disait « Veux-tu que nous dînions ensemble? Nous ferons ensuite une escapade ?» Il répondit aussitôt « Impossible dîner ». Puis il réfléchit qu'il serait bien bête de se priver des moments agréables qu'elle pourrait lui donner, et il ajouta « Mais je t'attendrai à 9 heures dans notre logis. » Et, ayant envoyé un des garçons porter ce mot, afin d'économiser le prix du télégramme, il réfléchit à la façon dont il s'y prendrait pour se procurer le repas du soir. À 7 heures, il n'avait encore rien inventé, et une faim terrible lui creusait le ventre. Alors, il eut recours à un stratagème de désespéré. Il laissa partir tous ses confrères l'un après l'autre, et, quand il fut seul, il sonna vivement. L'huissier du patron, resté pour garder les bureaux, se présenta. Duroy, debout, nerveux, fouillait ses poches, et d'une voix brusque « Dites donc, Foucart, j'ai oublié mon porte-monnaie chez moi, et il faut que j'aille dîner au Luxembourg. Prêtez-moi 50 sous pour payer ma voiture. » L'homme tira 3 francs de son gilet en demandant « Monsieur Duroy ne veut pas davantage ?»« Non, non, cela me suffit. Merci bien. » Et, ayant saisi les pièces blanches, Duroy descendit en courant l'escalier, puis alla dîner dans une gargote, où il échouait au jour de misère. À 9 heures, il attendait sa maîtresse, les pieds au feu dans le petit salon. Elle arriva très animée, très gaie, fouettée par l'air froid de la rue. « Si tu veux, dit-elle, nous ferons d'abord un tour, puis nous rentrerons ici à 11 heures. Le temps est admirable pour se promener. » Il répondit d'un ton grognon « Pourquoi sortir? On est très bien ici. » Elle reprit, sans ôter son chapeau « Si tu savais, il fait un clair de lune merveilleux. C'est un vrai bonheur de se promener ce soir. » « C'est possible, mais moi, je ne tiens pas à me promener. » Il avait dit cela d'un air furieux. Elle en fut saisie, blessée, et demanda « Qu'est-ce que tu as? Pourquoi prends-tu ces manières-là? J'ai le désir de faire un tour. Je ne vois pas en quoi cela peut te fâcher. » Il se leva, exaspéré. « Cela ne me fâche pas, cela m'embête, voilà. » Elle était de celles que la résistance irrite et que l'impolitesse exaspère. Elle prononça avec dédain, avec une colère froide. « Je n'ai pas l'habitude qu'on me parle ainsi. Je m'en irai seul alors. Adieu. » Il comprit que c'était grave, et s'élançant vivement vers elle, il lui prit les mains, les baisa en balbutiant. « Pardonne-moi, ma chérie, pardonne-moi. Je suis très nerveux ce soir, très irritable. C'est que j'ai des contrariétés, des ennuis, tu sais, des affaires de métier. » Elle répondit, un peu adoucie, mais non calmée. « Cela ne me regarde pas, moi, et je ne veux point supporter le contre-coup de votre mauvaise humeur. » Il la prit dans ses bras, la tira vers le canapé. « Écoute, ma mignonne, je ne voulais point te blesser, je n'ai pas songé à ce que je disais. » Il l'avait forcée à s'asseoir, et s'agenouillant devant elle, « M'as-tu pardonné? Dis-moi que tu m'as pardonné. » Elle murmura d'une voix froide, « Soit, mais ne recommence pas. » Et, s'étant relevée, elle ajouta, « Maintenant, allons faire un tour. » Il était demeuré à genoux, entourant les hanches de ses 2 bras. Il balbutia, « Je t'en prie, restons ici, je t'en supplie, accorde-moi cela. J'aimerais tant à te garder ce soir, pour moi tout seul, là, près du feu. Dis oui, je t'en supplie. Dis oui. » Elle répliqua nettement, durement, « Non, je tiens à sortir, et je ne céderai pas à tes caprices. » Il insista, « Je t'en supplie, j'ai une raison très sérieuse. » Elle dit de nouveau, « Non, et si tu ne veux pas sortir avec moi, je m'en vais. Adieu. » Elle s'était dégagée d'une secousse et gagnait la porte. Il courut vers elle, l'enveloppa dans ses bras. « Écoute, Claude, ma petite Claude, écoute, accorde-moi cela. » Elle faisait non de la tête, sans répondre, évitant ses baisers et cherchant à sortir de son étreinte. Pour s'en aller, il bégayait
Clo, ma petite Clo, j'ai une raison. » Elle s'arrêta, le regardant en face. « Tu mens. » »« Laquelle ?» Il rougit, ne sachant que dire. Et elle reprit, indignée. « Tu vois bien que tu mens, sale bête !» Et avec un geste rageur, les larmes aux yeux, elle lui échappa. Il la prit encore une fois par les épaules et, désolé, prêt à tout avouer pour éviter cette rupture, il déclara, avec un accent désespéré, « Il y a que je n'ai pas le sou. » Voilà. Elle s'arrêta net, et, le regardant au fond des yeux, pour y lire la vérité. « Tu dis ?» Il avait rougi jusqu'aux cheveux. « Je dis que je n'ai pas le sou. Comprends-tu ? Mais pas 20 sous, pas 10 sous, pas de quoi payer un verre de cassis dans le café où nous entrerons. Tu me forces à confesser des choses honteuses. Il ne m'était pourtant pas possible de sortir avec toi, et, quand nous aurions été attablés devant 2 consommations, de te raconter tranquillement que je ne pouvais pas les payer. » Elle le regardait toujours en face. « Alors, c'est bien vrai, ça ?» En une seconde, il retourna toutes ses poches, celle du pantalon, celle du gilet, celle de la jaquette, et il murmura « Tiens, es-tu contente maintenant ?» Brusquement, ouvrant ses 2 bras avec un élan passionné, elle lui sauta au cou en bégayant « Oh, mon pauvre chéri, si j'avais su, comment cela t'est-il arrivé ?» Elle le fit asseoir et s'assit elle-même sur ses genoux, puis, le tenant par le cou, le baisant à tout instant, baisant sa moustache, sa bouche, ses yeux, elle força à raconter d'où lui venait cette infortune. Il inventa une histoire attendrissante. Il avait été obligé de venir en aide à son père, qui se trouvait dans l'embarras. Il lui avait donné non seulement toutes ses économies, mais il s'était même endetté gravement. Il ajouta « J'en ai pour 6 mois au moins à crever de faim, car j'ai épuisé toutes mes ressources. Tant pis, il y a des moments de crise dans la vie. L'argent, après tout, ne vaut pas qu'on s'en préoccupe. » Elle lui souffla dans l'oreille « Je t'en prêterai, veux-tu ?» Il répondit avec dignité « Tu es bien gentille, ma mignonne, mais ne parlons plus de ça, je te prie. Tu me blesserais. » Elle se tut, puis, le serrant dans ses bras, elle murmura « Tu ne sauras jamais comme je t'aime. » Ce fut une de leurs meilleures soirées d'amour. Comme elle allait partir, elle reprit en souriant « Ah, quand on est dans ta situation, comme c'est amusant de retrouver de l'argent oublié dans une poche, une pièce qui avait glissé dans la doublure. » Il répondit avec conviction « Ah, ça oui, par exemple. » Elle voulut rentrer à pied, sous prétexte que la lune était admirable, et elle s'extasiait en la regardant. C'était une nuit froide et sereine du commencement de l'hiver. Les passants et les chevaux allaient vite, piqués par une claire gelée. Les talons sonnaient sur les trottoirs. En les quittant, elle demanda « Veux-tu nous revoir après-demain ?»« Mais oui, certainement. »« À la même heure ?»« À la même heure. »« Adieu, mon chéri. » Et ils s'embrassèrent tendrement. Puis il revint à grands pas, se demandant ce qu'il inventerait le lendemain afin de se tirer d'affaire. Mais, comme il ouvrait la porte de sa chambre, il fouilla dans la poche de son gilet pour y trouver des allumettes, et il demeura stupéfait de rencontrer une pièce de monnaie qui roulait sous son doigt. Dès qu'il eut de la lumière, il saisit cette pièce pour l'examiner. C'était un louis de 20 francs. Il se pensa devenu fou. Il le tourna, le retourna, cherchant par quel miracle cet argent se trouvait là. Il n'avait pourtant pas pu tomber du ciel dans sa poche. Puis, tout à coup, il devina, et une colère indignée le saisit. Sa maîtresse avait parlé, en effet, de monnaie glissée dans la doublure et qu'on retrouvait aux heures de pauvreté. C'était elle qui lui avait fait cette aumône. Quelle honte! Il jura. « Eh bien, je vais la recevoir après-demain. Elle en passera un joli quart d'heure. » Et il se mit au lit, le cœur agité de fureur et d'humiliation. Il s'éveilla tard. Il avait faim. Il essaya de se rendormir pour ne se lever qu'à 2 heures. Puis il se dit « Cela ne m'avancera à rien. Il faut toujours que je finisse par découvrir de l'argent. »
Puis il sortit, espérant qu'une idée lui viendrait dans la rue. Il ne lui en vint pas. Mais en passant devant chaque restaurant, un désir ardent de manger lui mouillait la bouche de salive. À midi, comme il n'avait rien imaginé, il se décida brusquement. « Bof, je vais déjeuner sur les 20 francs de Clotilde. Cela ne m'empêchera pas de les lui rendre demain. » Il déjeuna donc dans une brasserie pour 2 francs 50. En entrant au journal, il remit encore 3 francs à l'huissier. « Tenez, Foucard, voici ce que vous m'avez prêté hier soir pour ma voiture. » Et il travailla jusqu'à 7 heures. Puis il alla dîner et prit de nouveau 3 francs sur le même argent. Les 2 bocs de la soirée portèrent à 9 francs 30 centimes sa dépense du jour. Mais, comme il ne pouvait se refaire un crédit, ni se recréer des ressources en 24 heures, il emprunta encore 6 francs 50 le lendemain sur les 20 francs qu'il devait rendre le soir même, de sorte qu'il vint au rendez-vous convenu avec 4 francs 20 dans sa poche. Il était d'une humeur de chien enragé et se promettait bien de faire net tout de suite la situation. Il dirait à sa maîtresse « Tu sais, j'ai trouvé les 20 francs que tu as mis dans ma poche l'autre jour. Je ne te les rends pas aujourd'hui parce que ma position n'a point changé et que je n'ai pas eu le temps de m'occuper de la question d'argent. Mais je te les remettrai la première fois que nous nous verrons. » Elle arriva, tendre, empressée, pleine de crainte. Comment allait-il la recevoir ? Et elle l'embrassa avec persistance pour éviter une explication dans les premiers moments. Il se disait, de son côté, « Il sera bien temps tout à l'heure d'aborder la question. Je vais chercher un joint. » Il ne trouva pas de joint et ne dit rien, reculant devant les premiers mots à prononcer sur ce sujet délicat. Elle ne parla point de sortir et fut charmante de toute façon. Ils se séparèrent vers minuit, après avoir pris rendez-vous seulement pour le mercredi de la semaine suivante, car Madame de Marelle avait plusieurs dîners en ville de suite. Le lendemain, en payant son déjeuner, comme Duroy cherchait les 4 pièces de monnaie qui devaient lui rester, il s'aperçut qu'elles étaient 5, dont une en or. Au premier moment, il crut qu'on lui avait rendu, la veille, 20 francs par mégarde. Puis, il comprit. Et il sentit une palpitation de cœur sous l'humiliation de cette aumône persévérante. Comme il regretta de n'avoir rien dit. S'il avait parlé avec énergie, cela ne serait point arrivé. Pendant 4 jours, il fit des démarches et des efforts, aussi nombreux qu'inutiles, pour se procurer 5 louis. Et il mangea le second de Clotilde. Elle trouva moyen, bien qu'il lui eût dit d'un air furieux, « Tu sais, ne recommence pas la plaisanterie des autres soirs, parce que je me fâcherai. » de glisser encore 20 francs dans la poche de son pantalon, la première fois qu'ils se rencontrèrent. Quand il les découvrit, il jura « Nom de Dieu !» et il les transporta dans son gilet pour les avoir sous la main, car il se trouvait sans un centime. Il apaisait sa conscience par ce raisonnement. « Je lui rendrai le tout en bloc. Ce n'est en somme que de l'argent prêté. » Enfin, le caissier du journal, sur ses prières désespérées, consentit à lui donner 100 sous par jour. C'était juste assez pour manger, mais pas assez pour restituer 60 francs. Or, comme Clotilde fut reprise de sa rage pour les excursions nocturnes dans tous les lieux suspects de Paris, il finit par ne plus s'irriter outre mesure de trouver un jaunet dans une de ses poches, un jour même dans sa bottine, et un autre jour dans la boîte de sa montre, après leurs promenades aventureuses. Puisqu'elle avait des envies qu'il ne pouvait satisfaire dans le moment, n'était-il pas naturel qu'elle les payât plutôt que de s'en priver? Il tenait compte, d'ailleurs, de tout ce qu'il recevait ainsi pour le lui restituer un jour. Un soir, elle lui dit « Croirais-tu que je n'ai jamais été aux Folies Bergères? Veux-tu m'y mener ?» Il hésita, dans la crainte de rencontrer Rachel. Puis il pensa « Bof, je ne suis pas marié après tout. Si l'autre me voit, elle comprendra la situation et ne me parlera pas. D'ailleurs, nous prendrons une loge. » Une raison aussi le décida. Il était bien aise de cette occasion d'offrir à Madame de Marelle une loge au théâtre sans rien payer. C'était là une sorte de compensation.
Il laissa d'abord Clotilde dans la voiture pour aller chercher le coupon, afin qu'elle ne vît pas qu'on le lui offrait. Puis il la vint prendre, et ils entrèrent, salués par les contrôleurs. Une foule énorme encombrait le promenoir. Ils eurent grand-peine à travers la cohue des hommes et des rôdeuses. Ils atteignirent enfin leur case et s'installèrent, enfermés entre l'orchestre immobile et le remous de la galerie. Mais Madame de Marelle ne regardait guère la scène, uniquement préoccupée des filles qui circulaient derrière son dos, et elle se retournait sans cesse pour les voir, avec une envie de les toucher, de palper leur corsage, leurs joues, leurs cheveux, pour savoir comment s'étaient faits ces êtres-là. Elle dit soudain: « Il y en a une grosse brune qui nous regarde tout le temps. J'ai cru tout à l'heure qu'elle allait nous parler. L'as-tu vue ?» Il répondit: « Non, tu dois te tromper. » Mais il l'avait aperçue depuis longtemps déjà. C'était Rachel, qui rôdait autour d'eux avec une colère dans les yeux et des mots violents sur les lèvres. Duroy l'avait frôlée tout à l'heure en traversant la foule, et elle lui avait dit « Bonjour » tout bas, avec un clignement d'œil qui signifiait « Je comprends ». Mais il n'avait point répondu à cette gentillesse, dans la crainte d'être vu par sa maîtresse, et il avait passé froidement, le front haut, la lèvre dédaigneuse. La fille, qu'une jalousie inconsciente aiguillonnait déjà, revint sur ses pas, le frôla de nouveau et prononça d'une voix plus forte: « Bonjour, Georges ?» Il n'avait encore rien répondu. Alors elle s'était obstinée à être reconnue, saluée, et elle revenait sans cesse derrière la loge, attendant un moment favorable. Dès qu'elle s'aperçut que Madame de Marelle la regardait, elle toucha du bout du doigt l'épaule de Duroy. « Bonjour, tu vas bien ?» Mais il ne se retourna pas. Elle reprit: « Eh bien, es-tu devenu sourd depuis jeudi ?» Il ne répondit point, affectant un air de mépris qui l'empêchait de se compromettre, même par un mot, avec cette drôlesse. Elle se mit à rire, d'un rire de rage, et dit: « Te voilà donc muet. Madame t'a peut-être mordu la langue ?» Il fit un geste furieux et d'une voix exaspérée: « Qui est-ce qui vous permet de parler? Filez ou je vous fais arrêter ?» Alors, le regard enflammé, la gorge gonflée, elle gueula: « Ah, c'est comme ça. Va donc, mufle. Quand on couche avec une femme, on la salue au moins. C'est pas une raison parce que t'es avec une autre pour ne pas me reconnaître aujourd'hui. Si tu m'avais seulement fait un signe quand j'ai passé contre toi tout à l'heure, je t'aurais laissé tranquille. Mais t'as voulu faire le fier. Attends, va, je vais te servir, moi. Ah, tu ne me dis seulement pas bonjour quand je te rencontre. » Elle aurait crié longtemps, mais Madame de Marelle avait ouvert la porte de la loge et elle se sauvait à travers la foule, cherchant éperdument la sortie. Duroy s'était élancé derrière elle et s'efforçait de la rejoindre. Alors Rachel, les voyant fuir, hurla, triomphante: « Arrêtez-la! Arrêtez-la! Elle m'a volé mon amant !» Des rires coururent dans le public. Deux messieurs, pour plaisanter, saisirent par les épaules la fugitive et voulurent l'emmener en cherchant à l'embrasser. Mais Duroy, l'ayant rattrapée, la dégagea violemment et l'entraîna dans la rue. Elle s'élança dans un fiacre vide arrêté devant l'établissement. Il y sauta derrière elle et, comme le cocher demandait « Où faut-il aller, bourgeois ?» il répondit « Où vous voudrez. » La voiture se mit en route, lentement, secouée par les pavés. Clotilde, en proie à une sorte de crise nerveuse, les mains sur sa face, étouffait, suffoquait, et Duroy ne savait que faire, ni que dire. À la fin, comme il l'entendait pleurer, il bégaya: « Écoute, Clo, ma petite Clo, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ma faute. J'ai connu cette femme-là autrefois, dans les premiers temps. » Elle dégagea brusquement son visage et, saisie par une rage de femme amoureuse et trahie, une rage furieuse qui lui rendit la parole, elle balbutia, par phrases rapides, hachées, en haletant: « Ah, misérable,
Misérable! Quelle gueule tu fais! Est-ce possible? Quelle honte! Oh mon Dieu! Quelle honte! Puis, s'emportant de plus en plus, à mesure que les idées s'éclaircissaient en elle et que les arguments lui venaient, « C'est avec mon argent que tu l'as payé, n'est-ce pas? Et je lui donnais de l'argent pour cette fille! Oh, le misérable! » Elle sembla chercher, pendant quelques secondes, un autre mot plus fort qui ne venait point, puis soudain, elle expectora, avec le mouvement qu'on fait pour cracher. « Oh, cochon! 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 Tu l'as payé avec mon argent? Cochon! Cochon! » Elle ne trouvait plus autre chose et répétait « Cochon! Cochon !» Tout à coup, elle se pencha dehors et, saisissant le cocher par sa manche, « Arrêtez !» Puis, ouvrant la portière, elle sauta dans la rue. Georges voulut la suivre, mais elle cria « Je te défends de descendre !» d'une voix si forte que les passants se massèrent autour d'elle, et Duroy ne bougea point, par crainte d'un scandale. Alors elle tira sa bourse de sa poche et chercha de la monnaie à la lueur de la lanterne. Puis, ayant pris 2,50 francs, elle les mit dans la main du cocher en lui disant d'un ton vibrant « Tenez, voilà votre heure, c'est moi qui paye. Et reconduisez-moi ce salaud-là rue Boursault, au Batignolles. » Une gaieté s'éleva dans le groupe qui l'entourait. Un monsieur dit « Bravo, la petite !» et un jeune voyou, arrêté entre les roues du fiacre, enfonçant sa tête dans la portière ouverte, cria avec un accent suraigu « Bonsoir, Bibi !» Puis la voiture se remit en marche, poursuivie par des rires. Chapitre 6. Georges Duroy eut le réveil triste le lendemain. Il s'habilla lentement, puis s'assit devant sa fenêtre et se mit à réfléchir. Il se sentait, dans tout le corps, une espèce de courbature, comme s'il avait reçu, la veille, une volée de coups de bâton. Enfin, la nécessité de trouver de l'argent l'aiguillonna, et il se rendit d'abord chez Forestier. Son ami le reçut, les pieds au feu, dans son cabinet. « Qu'est-ce qui t'a fait lever si tôt ?»« Une affaire très grave. J'ai une dette d'honneur. »« De jeu ?» Il hésita, puis avoua. « De jeu. Grosse ? 500 francs. » Il n'en devait que 280. Forestier, sceptique, demanda « À qui dois-tu ça ?» Duroy ne put pas répondre tout de suite, mais à un monsieur de Carleville. « Ah. Et où demeure-t-il ? » Rue... Forestier se mit à rire. « Rue du Cherche-Midi à 14 heures, n'est-ce pas ? Je connais ce monsieur-là, mon cher. Si tu veux 20 francs, j'ai encore ça à ta disposition, mais pas davantage. » Duroy accepta la pièce d'or. Puis il alla de porte en porte, chez toutes les personnes qu'il connaissait, et il finit par réunir, vers 5 heures, 80 francs. Comme il lui en fallait trouver encore 200, il prit son parti résolument et, gardant ce qu'il avait recueilli, il murmura « Zut, je ne vais pas me faire de bile pour cette garce-là, je la payerai quand je pourrai. » Pendant 15 jours, il vécut d'une vie économe, réglée et chaste, l'esprit plein de résolutions énergiques. Puis, il fut pris d'un grand désir d'amour. Il lui semblait que plusieurs années s'étaient écoulées depuis qu'il n'avait tenu une femme dans ses bras. Et, comme le matelot qui s'affole en revoyant la terre, toutes les jupes rencontrées le faisaient frissonner. Alors, il retourna un soir aux Folies Bergères, avec l'espoir d'y trouver Rachel. Il l'aperçut en effet dès l'entrée, car elle ne quittait guère cet établissement. Il alla vers elle, souriant, la main tendue,
mais elle le toisa de la tête aux pieds. « Qu'est-ce que vous me voulez ?» Il essaya de rire. « Allons, ne fais pas ta poire !» Elle lui tourna les talons en déclarant « Je ne fréquente pas les dos verts. » Elle avait cherché la plus grossière injure. Il sentit le sang lui empourprer la face, et il rentra seul. Forestier, malade, affaibli, toussant toujours, lui faisait au journal une existence pénible, semblait se creuser l'esprit pour lui trouver des corvées ennuyeuses. Un jour même, dans un moment d'irritation nerveuse et après une longue quinte d'étouffement, comme Duroy ne lui apportait pas un renseignement demandé, il grogna « Cristi, tu es plus bête que je n'aurais cru !» L'autre faillit le gifler. Mais il se contint et s'en alla en murmurant « Toi, je te rattraperai !» Une pensée rapide lui traversa l'esprit, et il ajouta « Je te vas faire cocu, mon vieux !» Et il s'en alla en se frottant les mains, réjoui par ce projet. Il voulut, dès le jour suivant, en commencer l'exécution. Il fit à Madame Forestier une visite en éclaireur. Il la trouva qui lisait un livre, étendue tout au long sur son canapé. Elle lui tendit la main, sans bouger, tournant seulement la tête, et elle dit « Bonjour, belle amie !» Il eut la sensation d'un soufflet reçu. « Pourquoi m'appelez-vous ainsi ?» Elle répondit en souriant « J'ai vu Madame de Marelle l'autre semaine, et j'ai su comment on vous avait baptisé chez elle. » Il se rassura devant l'air aimable de la jeune femme. Comment aurait-il pu craindre d'ailleurs? Elle reprit « Vous la gâtez. Quant à moi, on me vient voir quand on y pense, les 36 du mois, ou peu s'en faut. » Il s'était assis près d'elle, et il la regardait avec une curiosité nouvelle, une curiosité d'amateur qui biblotte. Elle était charmante, blonde, d'un blond tendre et chaud, faite pour les caresses. Et il pensa « Elle est mieux que l'autre, certainement. » Il ne doutait point du succès. Il n'aurait qu'à allonger la main, lui semblait-il, et à la prendre, comme on cueille un fruit. Il dit résolument « Je ne venais point vous voir parce que cela valait mieux. » Elle demanda, sans comprendre « Comment? Pourquoi? Pourquoi? Vous ne devinez pas? » « Non, pas du tout. »« Parce que je suis amoureux de vous. Oh, un peu, rien qu'un peu, et que je ne veux pas le devenir tout à fait. » Elle ne parut ni étonnée, ni choquée, ni flattée. Elle continuait à sourire du même sourire indifférent, et elle répondit avec tranquillité « Oh, vous pouvez venir tout de même. On n'est jamais amoureux de moi longtemps. » Il fut surpris du ton plus encore que des paroles, et il demanda « Pourquoi ? Parce que c'est inutile, et que je le fais comprendre tout de suite. Si vous m'aviez raconté plus tôt votre crainte, je vous aurais rassuré et engagé au contraire à venir le plus possible. » Il s'écria d'un ton pathétique « Avec ça qu'on peut commander au sentiment ?» Elle se tourna vers lui. « Mon cher ami, pour moi, un homme amoureux est rayé du nombre des vivants. Il devient idiot, pas seulement idiot, mais dangereux. Je cesse, avec les gens qui m'aiment d'amour, ou qui le prétendent, toute relation intime, parce qu'ils m'ennuient d'abord, et puis parce qu'ils me sont suspects comme un chien enragé qui peut avoir une crise. Je les mets donc en quarantaine morale jusqu'à ce que leur maladie soit passée. Ne l'oubliez point. Je sais bien que chez vous, l'amour n'est autre chose qu'une espèce d'appétit, tandis que chez moi, ce serait au contraire une espèce de communion des âmes qui n'entre pas dans la religion des âmes. Vous en comprenez la lettre, et moi l'esprit. Mais regardez-moi bien en face. » Elle ne souriait plus. Elle avait un visage calme et froid, et elle dit, en appuyant sur chaque mot, « Je ne serai jamais, jamais votre maîtresse. Entendez-vous? Il est donc absolument inutile, il serait même mauvais pour vous de persister dans ce désir. Et
Maintenant que l'opération est faite, voulez-vous que nous soyons amis, bons amis, mais là, de vrais amis, sans arrière-pensée? Il avait compris que toute tentative resterait stérile devant cette sentence sans appel. Il en prit son parti tout de suite, franchement, et, ravi de pouvoir se faire cet allié dans l'existence, il lui tendit les deux mains. « Je suis à vous, madame, comme il vous plaira. » Elle sentit la sincérité de la pensée dans la voix, et elle donna ses mains. Il les baisa l'une après l'autre, puis il dit simplement en relevant la tête, « Christi, si j'avais trouvé une femme comme vous, avec quel bonheur je l'aurais épousée. » Elle fut touchée cette fois, caressée par cette phrase, comme les femmes le sont par les compliments qui trouvent leur cœur, et elle lui jeta un de ces regards rapides et reconnaissants qui nous font leurs esclaves. Puis, comme il ne trouvait pas de transition pour reprendre la conversation, elle prononça d'une voix douce, en posant un doigt sur son bras, « Et je vais commencer tout de suite mon métier d'ami. Vous êtes maladroit, mon cher. » Elle hésita et demanda, « Puis-je parler librement ?»« Oui, tout à fait, tout à fait. » « Eh bien, allez donc voir Madame Walter, qui vous apprécie beaucoup, et plaisez-lui. Vous trouverez à placer par là vos compliments, bien qu'elle soit honnête, entendez-moi bien, tout à fait honnête. Oh, pas d'espoir de maraudage non plus de ce côté. Vous y pourrez trouver mieux en vous faisant bien voir. Je sais que vous occupez encore dans le journal une place inférieure, mais ne craignez rien, ils reçoivent tous leurs rédacteurs avec la même bienveillance. Allez-y, croyez-moi. » Il dit en souriant, « Merci, vous êtes un ange gardien. » Puis ils parlèrent de choses et d'autres. Il resta longtemps, voulant prouver qu'il avait plaisir à se trouver près d'elle, et, en la quittant, il demanda encore, « C'est entendu, nous sommes des amis. » « C'est entendu. » Comme il avait senti l'effet de son compliment tout à l'heure, il appuya, ajoutant, « Et si vous devenez jamais veuve, je m'inscris. » Puis il se sauva bien vite pour ne point lui laisser le loisir de se fâcher. Une visite à Madame Walter gênait un peu du roi, car il n'avait point été autorisé à se présenter chez elle, et il ne voulait pas commettre de maladresse. Le patron lui témoignait de la bienveillance, appréciait ses services, l'employait de préférence aux besognes difficiles. Pourquoi ne profiterait-il pas de cette faveur pour pénétrer dans la maison? Un jour donc, s'étant levé de bonne heure, il se rendit aux halles au moment des ventes, et il se procura, moyennant une dizaine de francs, une vingtaine d'admirables poires. Les ayant ficelées avec soin dans une bourriche, pour faire croire qu'elle venait de loin, il les porta chez le concierge de la patronne avec sa carte où il avait écrit « Georges Duroy prie humblement Madame Walter d'accepter ces quelques fruits qu'il a reçus ce matin de Normandie. » Il trouva, le lendemain, dans sa boîte aux lettres, au journal, une enveloppe contenant, en retour, la carte de Madame Walter, qui remerciait bien vivement Monsieur Georges Duroy, et restait chez elle tous les samedis. Le samedi suivant, il se présenta. Monsieur Walter habitait boulevard Malesherbes, une maison double lui appartenant et dont une partie était louée, procédé économique de gens pratiques. Un seul concierge, gîté entre les deux portes cochères, tirait le cordon pour le propriétaire et pour le locataire, et donnait à chacune des entrées un grand air d'hôtel riche et comme il faut, par sa belle tenue de Suisse d'église, ses gros mollets emmaillotés en des bas blancs, et son vêtement de représentation à boutons d'or et à revers écarlates. Les salons de réception étaient au premier étage, précédés d'une antichambre tendue de tapisseries et enfermée par des portières. 2 valets sommeillaient sur des sièges. Un d'eux prit le par-dessus de Duroy
et l'autre s'empara de sa canne, ouvrit une porte, devança de quelques pas le visiteur, puis, s'effaçant, le laissa passer. On cria son nom dans un appartement vide. Le jeune homme, embarrassé, regardait de tous les côtés, quand il aperçut dans une glace des gens assis et qui semblaient fort loin. Il se trompa d'abord de direction, le miroir ayant égaré son œil. Puis il traversa encore 2 salons vides pour arriver dans une sorte de petit boudoir, tendu de soie bleue à boutons d'or, où 4 dames causaient à mi-voix autour d'une table ronde qui portait des tasses de thé. Malgré l'assurance qu'il avait gagnée dans son existence parisienne, et surtout dans son métier de reporter, qui le mettait incessamment en contact avec des personnages marquants, Duroy se sentait un peu intimidé par la mise en scène de l'entrée et par la traversée des salons déserts. Il balbutia « Madame, je me suis permis », en cherchant de l'œil la maîtresse de la maison. Elle lui tendit la main, qu'il prit en s'inclinant, et, lui ayant dit « Vous êtes fort aimable, monsieur, de venir me voir ». Elle lui montra un siège où, voulant s'asseoir, il se laissa tomber, l'ayant cru beaucoup plus haut. On s'était tu. Une des femmes se remit à parler. Il s'agissait du froid qui devenait violent, pas assez cependant pour arrêter l'épidémie de fièvre typhoïde, ni pour permettre de patiner. Et chacune donna son avis sur cette entrée en scène de la gelée à Paris. Puis elles exprimèrent leurs préférences dans les saisons, avec toutes les raisons banales qui traînent dans les esprits, comme la poussière dans les appartements. Un bruit léger de porte fit retourner la tête de Duroy, et il aperçut, à travers 2 glaces sans teint, une grosse dame qui s'en venait. Dès qu'elle apparut dans le boudoir, une des visiteuses se leva, serra les mains, puis partit. Et le jeune homme suivit du regard, par les autres salons, son dos noir, où brillaient des perles de jais. Quand l'agitation de ce changement de personne se fut calmée, on parla spontanément, sans transition, de la question du Maroc et de la guerre en Orient, et aussi des embarras de l'Angleterre à l'extrémité de l'Afrique. Ces dames discutaient ces choses de mémoire, comme si elles eussent récité une comédie mondaine et convenable, répétée bien souvent. Une nouvelle entrée eut lieu, celle d'une petite blonde frisée, qui détermina la sortie d'une grande personne sèche entre 2 âges. Et on parla des chances qu'avait M. Linnet pour entrer à l'Académie. La nouvelle venue pensait fermement qu'il serait battu par M. Cabanon-Lebas, l'auteur de la belle adaptation en vers français de Don Quichotte pour le théâtre. « Vous savez que ce sera joué à l'Odéon l'hiver prochain ?»« Oh, vraiment ? J'irai certainement voir cette tentative très littéraire. » Madame Walter répondait gracieusement, avec calme et indifférence, sans hésiter jamais sur ce qu'elle devait dire, son opinion étant toujours prête d'avance. Mais elle s'aperçut que la nuit venait, et elle sonna pour les lampes, tout en écoutant la causerie qui coulait comme un ruisseau de guimauve, et en pensant qu'elle avait oublié de passer chez le graveur pour les cartes d'invitation du prochain dîner. Elle était un peu trop grasse, belle encore, à l'âge dangereux où la débâcle est proche. Elle se maintenait, à force de soins, de précautions, d'hygiène et de pâtes pour la peau. Elle semblait sage en tout, modérée et raisonnable, une de ces femmes dont l'esprit est aligné comme un jardin français. On y circule sans surprise, tout en y trouvant un certain charme. Elle avait de la raison, une raison fine, discrète et sûre, qui lui tenait lieu de fantaisie, de la bonté, du dévouement, et une bienveillance tranquille, large pour tout le monde et pour tout. Elle remarqua que Duroy n'avait rien dit, qu'on ne lui avait point parlé, et qu'il semblait un peu contraint, et comme ces dames n'étaient point sorties de l'Académie, ce sujet préféré les retenant toujours longtemps, elle demanda « Et vous qui devez être renseigné mieux que personne, monsieur Duroy,
Pour qui sont vos préférences ?» Il répondit sans hésiter. « Dans cette question, madame, je n'envisagerai jamais le mérite, toujours contestable, des candidats, mais leur âge et leur santé. Je ne demanderai point leur titre, mais leur mal. Je ne rechercherai point s'ils ont fait une traduction rimée de Lope de Vega, mais j'aurai soin de m'informer de l'état de leur foie, de leur cœur, de leurs reins et de leur moelle épinière. Pour moi, une bonne hypertrophie, une bonne albuminurie, et surtout un bon commencement d'ataxie locomotrice, vaudrait 100 fois mieux que 40 volumes de digressions sur l'idée de patrie dans la poésie barbaresque. » Un silence étonné suivit cette opinion. Madame Walter, souriant, reprit « Pourquoi donc ?» Il répondit « Parce que je ne cherche jamais que le plaisir qu'une chose peut causer aux femmes. Or, madame, l'Académie n'a vraiment d'intérêt pour vous que lorsqu'un académicien meurt. Plus il en meurt, plus vous devez être heureuse. Mais pour qu'il meure vite, il faut les nommer vieux et malades. » Comme on demeurait un peu surpris, il ajouta « Je suis comme vous d'ailleurs, et j'aime beaucoup lire dans les Échos de Paris le décès d'un académicien. Je me demande tout de suite qui va le remplacer, et je fais ma liste. C'est un jeu, un petit jeu très gentil, auquel on joue dans tous les salons parisiens à chaque trépas d'immortels, le jeu de la mort et des 40 vieillards. » Ces dames, un peu déconcertées encore, commençaient cependant à sourire, tant était juste sa remarque. Il conclut en se levant « C'est vous qui les nommez, mesdames, et vous ne les nommez que pour les voir mourir. Choisissez-les donc vieux, très vieux, le plus vieux possible, et ne vous occupez jamais du reste. » Puis il s'en alla, avec beaucoup de grâce. Dès qu'il fut parti, une des femmes déclara « Il est drôle, ce garçon. Qui est-ce » Madame Walter répondit « Un de nos rédacteurs, qui ne fait encore que la menue besogne du journal, mais je ne doute pas qu'il n'arrive vite. » Duroy descendait le boulevard Malesherbes gaiement, à grands pas dansants, content de sa sortie et murmurant « Bon départ !» Et il se réconcilia avec Rachel ce soir-là. La semaine suivante lui apporta 2 événements. Il fut nommé chef des Échos et invité à dîner chez Madame Walter. Il vit tout de suite un lien entre les 2 nouvelles. La Vie française était avant tout un journal d'argent, le patron étant un homme d'argent, à qui la presse et la députation avaient servi de levier. Se faisant de la bonhomie une arme, il avait toujours manœuvré sous un masque souriant de brave homme, mais il n'employait à ses besognes, quelles qu'elles fussent, que des gens qui l'avaient tâté, éprouvé, flairé, qu'il sentait retors, audacieux et souple. Duroy, nommé chef des Échos, lui semblait un garçon précieux. Cette fonction avait été remplie jusque-là par le secrétaire de la rédaction, M. Boisrenard, un vieux journaliste correct, ponctuel et méticuleux comme un employé. Depuis 30 ans, il avait été secrétaire de la rédaction de 11 journaux différents, sans modifier en rien sa manière de faire ou de voir. Il passait d'une rédaction dans une autre, comme on change de restaurant, s'apercevant à peine que la cuisine n'avait pas tout à fait le même goût. Les opinions politiques et religieuses lui demeuraient étrangères. Il était dévoué au journal, quel qu'il fût, entendu dans la besogne et précieux par son expérience. Il travaillait comme un aveugle qui ne voit rien, comme un sourd qui n'entend rien, et comme un muet qui ne parle jamais de rien. Il avait cependant une grande loyauté professionnelle, et ne se fût point prêté à une chose qu'il n'aurait pas jugée honnête, loyale et correcte, au point de vue spécial de son métier. M. Walter, qui l'appréciait cependant, avait souvent désiré un autre homme pour lui confier les Échos, qui sont, disait-il, la moelle du journal.
C'est par eux qu'on lance les nouvelles, qu'on fait courir les bruits, qu'on agit sur le public et sur la rente. Entre deux soirées mondaines, il faut savoir glisser, sans avoir l'air de rien, la chose importante, plutôt insinuée que dite. Il faut, par des sous-entendus, laisser deviner ce qu'on veut, démentir de telle sorte que la rumeur s'affirme, ou affirmer de telle manière que personne ne croit au fait annoncé. Il faut que dans les échos, chacun trouve, chaque jour, une ligne au moins qui l'intéresse, afin que tout le monde les lise. Il faut penser à tout et à tous, à tous les mondes, à toutes les professions, à Paris et à la province, à l'armée et aux peintres, au clergé et à l'université, aux magistrats et aux courtisanes. L'homme qui les dirige et qui commande au bataillon des reporters doit être toujours en éveil et toujours en garde, méfiant, prévoyant, rusé, alerte et souple, armé de toutes les astuces et doué d'un flair infaillible pour découvrir la nouvelle fausse du premier coup d'œil, pour juger ce qui est bon à dire et bon à celer, pour deviner ce qu'il portera sur le public. Et il doit savoir le présenter de telle façon que les faits en soient multipliés. M. Boisrenard, qui avait pour lui une longue pratique, manquait de maîtrise et de chic. Il manquait surtout de la rouerie native qu'il fallait pour pressentir chaque jour les idées secrètes du patron. Du roi devait faire l'affaire en perfection, et il complétait admirablement la rédaction de cette feuille qui naviguait sur les fonds de l'État et sur les bas-fonds de la politique, selon l'expression de Norbert de Varenne. Les inspirateurs et véritables rédacteurs de la vie française étaient une demi-douzaine de députés intéressés dans toutes les spéculations que lançait ou que soutenait le directeur. On les nommait à la Chambre la bande à Walter, et on les enviait parce qu'ils devaient gagner de l'argent avec lui et par lui. Forestier, rédacteur politique, n'était que l'homme de paille de ces hommes d'affaires, l'exécuteur des intentions suggérées par eux. Il lui soufflait ces articles de fond qu'il allait toujours écrire chez lui pour être tranquille, disait-il. Mais, afin de donner au journal une allure littéraire et parisienne, on y avait attaché deux écrivains célèbres en des genres différents, Jacques Rival, chroniqueur d'actualité, et Norbert de Varenne, poète et chroniqueur fantaisiste, ou plutôt conteur, suivant la nouvelle école. Puis on s'était procuré, à bas prix, des critiques d'art, de peinture, de musique, de théâtre, un rédacteur criminaliste et un rédacteur épique, parmi la grande tribu mercenaire des écrivains à tout faire. Deux femmes du monde, Domino Rose et Patte Blanche, envoyaient des variétés mondaines, traitaient les questions de mode, de vie élégante, d'étiquette, de savoir-vivre, et commettaient des indiscrétions sur les grandes dames. Et la vie française naviguait sur les fonds et bas-fonds, manœuvrée par toutes ces mains différentes. Duroy était dans toute la joie de sa nomination aux fonctions de chef des Échos, quand il reçut un petit carton gravé où il lut « Monsieur et Madame Walter prient Monsieur Georges Duroy de leur faire le plaisir de venir dîner chez eux le jeudi 20 janvier. » Cette nouvelle faveur, tombant sur l'autre, l'emplit d'une telle joie qu'il baisa l'invitation comme il eût fait d'une lettre d'amour. Puis il alla trouver le caissier pour traiter la grosse question des fonds. Un chef des Échos a généralement son budget sur lequel il paye ses reporters et les nouvelles, bonnes ou médiocres, apportées par l'un ou par l'autre, comme les jardiniers apportent leurs fruits chez un marchand de primeurs. 1200 francs par mois, au début, étaient alloués à Duroy, qui se proposait bien d'en garder une forte partie. Le caissier, sur ses représentations pressantes,
avait fini par lui avancer 400 francs. Il eut, au premier moment, l'intention formelle de renvoyer à madame de Marelle les 280 francs qu'il lui devait. Mais il réfléchit presque aussitôt qu'il ne lui resterait plus entre les mains que 120 francs, somme tout à fait insuffisante pour faire marcher d'une façon convenable son nouveau service. Et il remit cette restitution à des temps plus éloignés. Pendant 2 jours, il s'occupa de son installation, car il héritait d'une table particulière et de casiers à lettres dans la vaste pièce commune à toute la rédaction. Il occupait un bout de cette pièce, tandis que Boisrenard, dont les cheveux d'un noir d'ébène, malgré son âge, étaient toujours penchés sur une feuille de papier, tenait l'autre bout. La longue table du centre appartenait au rédacteur volant. Généralement, elle servait de banc pour s'asseoir, soit les jambes pendantes le long des bords, soit à la turque sur le milieu. Ils étaient quelquefois 5 ou 6 accroupis sur cette table et jouant au bilboquet avec persévérance dans une pose de magot chinois. Duroy avait fini par prendre goût à ce divertissement et il commençait à devenir fort sous la direction et grâce au conseil de Saint-Potin. Forestier, de plus en plus souffrant, lui avait confié son beau bilboquet en bois des îles, le dernier acheté, qu'il trouvait un peu lourd, et Duroy manœuvrait d'un bras vigoureux la grosse boule noire au bout de sa corde, en comptant tout bas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il arriva justement, pour la première fois, à faire 20 points de suite, le jour même où il devait dîner chez madame Walter. « Bonne journée, pensa-t-il, j'ai tous les succès. » Car l'adresse au bilboquet conférait vraiment une sorte de supériorité dans les bureaux de la vie française. Il quitta la rédaction de bonne heure pour avoir le temps de s'habiller, et il remontait la rue de Londres quand il vit trotter devant lui une petite femme qui avait la tournure de madame de Marelle et sentit une chaleur lui monter au visage, et son cœur se mit à battre. Il traversa la rue pour la regarder de profil. Elle s'arrêta pour traverser aussi. Il s'était trompé, il respira. Il s'était souvent demandé comment il devrait se comporter en la rencontrant face à face. La saluerait-il ou bien aurait-il l'air de ne la point voir? Je ne la verrai pas, pensa-t-il. Il faisait froid. Les ruisseaux gelés gardaient des empâtements de glace. Les trottoirs étaient secs et gris sous la lueur du gaz. Quand le jeune homme entra chez lui, il songea « Il faut que je change de logement. Cela ne me suffit plus maintenant. » Il se sentait nerveux et gai, capable de courir sur les toits. Et il répétait tout haut, en allant de son lit à la fenêtre « C'est la fortune qui arrive. C'est la fortune. Il faudra que j'écrive à papa. » De temps en temps, il lui écrivait à son père, et la lettre apportait toujours une joie vive dans le petit cabaret normand, au bord de la route, au haut de la grande côte d'où l'on domine Rouen et la large vallée de la Seine. De temps en temps aussi, il recevait une enveloppe bleue dont l'adresse était tracée d'une grosse écriture tremblée, et il lisait infailliblement les mêmes lignes au début de la lettre paternelle. « Mon cher fils, la présente est pour te dire que nous allons bien, ta mère et moi. Pas grand-chose de nouveau dans le pays. Je t'apprendrai cependant. » Et il gardait au cœur un intérêt pour les choses du village, pour les nouvelles des voisins et pour l'état des terres et des récoltes. Il se répétait en nouant sa cravate blanche devant sa petite glace. « Il faut que j'écrive à papa dès demain. S'il me voyait ce soir dans la maison où je vais, serait-il épaté, le vieux? Sacristi! Je ferai tout à l'heure un dîner comme il n'en a jamais fait. » Et il revit brusquement la cuisine noire de là-bas, derrière la salle du café vide, les casseroles jetant des lueurs jaunes le long des murs, le chat dans la cheminée, le nez au feu avec sa pose de chimère accroupie,
la table de bois graissée par le temps et par les liquides répandus, une soupière fumant au milieu, et une chandelle allumée entre deux assiettes. Et il les aperçut aussi, l'homme et la femme, le père et la mère, les deux paysans aux gestes lents, mangeant la soupe à petites gorgées. Il connaissait les moindres plis de leur vieille figure, les moindres mouvements de leurs bras et de leur tête, et savait même ce qu'ils se disaient chaque soir en soupant face à face. Il pensa encore, il faudra pourtant que je finisse par aller les voir, mais comme sa toilette était terminée, il souffla sa lumière et descendit. Le long du boulevard extérieur, des filles l'accostèrent. Il leur répondait en dégageant son bras « Fichez-moi donc la paix !» avec un dédain violent, comme si elles l'eussent insulté, méconnu. Pour qui le prenaient-elles? Ces rouleuses-là ne savaient donc point distinguer les hommes. La sensation de son habit noir, endossé pour aller dîner chez des gens très riches, très connus, très importants, lui donnait le sentiment d'une personnalité nouvelle, la conscience d'être devenu un autre homme, un homme du monde, du vrai monde. Il entra avec assurance dans l'antichambre éclairée par les hautes torchères de bronze, et il remit d'un geste naturel sa canne et son pardessus aux deux valets qui s'étaient approchés de lui. Tous les salons étaient illuminés. Madame Walter recevait dans le second, le plus grand. Elle l'accueillit avec un sourire charmant, et il serra la main des deux hommes arrivés avant lui, M. Firmin et M. Laroche-Mathieu, députés rédacteurs anonymes de La Vie française. M. Laroche-Mathieu avait dans le journal une autorité spéciale provenant d'une grande influence sur la Chambre. Personne ne doutait qu'il ne fût ministre un jour. Puis arrivèrent les forestiers, la femme en rose et ravissante. Duroy fut stupéfait de la voir intime avec les deux représentants du pays. Elle causa tout bas, au coin de la cheminée, pendant plus de 5 minutes, avec M. Laroche-Mathieu. Charles paraissait exténué. Il avait maigri beaucoup depuis un mois, et il toussait sans cesse, en répétant « Je devrais me décider à aller finir l'hiver dans le Midi. » Norbert de Varenne et Jacques Rival apparurent ensemble, puis une porte s'étant ouverte au fond de l'appartement, M. Walter entra avec deux grandes jeunes filles de 16 et 18 ans, une laide et l'autre jolie. Duroy savait pourtant que le patron était père de famille, mais il fut saisi d'étonnement. Il n'avait jamais songé aux filles de son directeur, que comme on songe aux pays lointains qu'on ne verra jamais. Et puis, il se les était figurées toutes petites, et il voyait des femmes. Il en ressentait le léger trouble moral que produit un changement à vue. Elles lui tendirent la main l'une après l'autre, après la présentation, et elles allèrent s'asseoir à une petite table qui leur était sans doute réservée, où elles se mirent à remuer un tas de bobines de soie dans une bannette. On attendait encore quelqu'un et on demeurait silencieux, dans cette sorte de gêne qui précède les dîners entre gens qui ne se trouvent pas dans la même atmosphère d'esprit après les occupations différentes de leur journée. Duroy, ayant levé par désœuvrement les yeux vers le mur, M. Walter lui dit, de loin, avec un désir visible de faire valoir son bien, « Regardez mes tableaux. » Le mess sonna. « Je vais vous les montrer. » Et il prit une lampe pour qu'on pût distinguer tous les détails. « Ici les paysages, » dit-il. Au centre du panneau, on voyait une grande toile de Guimet, une plage de Normandie sous un ciel d'orage. Au-dessous, un bois de Harpigny, puis une plaine d'Algérie par Guillaumet, avec un chameau à l'horizon, un grand chameau sur ses hautes jambes, pareil à un étrange monument. M. Walter passa au mur voisin et annonça, avec un ton sérieux, comme un maître des cérémonies, « La grande peinture !» C'étaient 4 toiles, une visite d'hôpital par Gervex, une moissonneuse par Bastien Lepage,
une veuve par Bouguereau et une exécution par Jean-Paul Laurens. Cette dernière œuvre représentait un prêtre vendéen fusillé contre le mur de son église par un détachement de bleus. Un sourire passa sur la figure grave du patron en indiquant le panneau suivant. « Ici, les fantaisistes ». On apercevait d'abord une petite toile de Jean Béraud, intitulée « Le haut et le bas ». C'était une jolie Parisienne montant l'escalier d'un tramway en marche. Sa tête apparaissait au niveau de l'impériale, et les messieurs assis sur les bancs découvraient, avec une satisfaction avide, le jeune visage qui venait vers eux, tandis que les hommes, debout sur la plateforme du bas, considéraient les jambes de la jeune femme avec une expression différente, de dépit et de convoitise. M. Walter tenait la lampe à bout de bras et répétait en riant d'un rire polisson « Ah, est-ce drôle, est-ce drôle ?» Puis il déclara « Un sauvetage par Lambert ». Au milieu d'une table desservie, un jeune chat, assis sur son derrière, examinait avec étonnement et perplexité une mouche se noyant dans un verre d'eau. Il avait une patte levée, prêt à cueillir l'insecte d'un coup rapide, mais il n'était point décidé. Il hésitait. Que ferait-il ? Puis le patron montra un de taille, la leçon qui représentait un soldat dans une caserne, apprenant à un caniche à jouer du tambour, et il déclara « En voilà de l'esprit !» Duroy riait d'un rire approbateur et s'extasiait. « Comme c'est charmant ! Comme c'est charmant ! Char !» Et il s'arrêta net, en entendant derrière lui la voix de Madame de Marelle, qui venait d'entrer. Le patron continuait à éclairer les toiles en les expliquant. Il montrait maintenant une aquarelle de Maurice Leloir, l'obstacle. C'était une chaise à porteur arrêtée, la rue se trouvant barrée par une bataille entre deux hommes du peuple, deux gaillards luttant comme des Hercules, et on voyait sortir par la fenêtre de la chaise un ravissant visage de femme qui regardait sans impatience, sans peur, et avec une certaine admiration, le combat de ces deux brutes. M. Walter disait toujours « J'en ai d'autres dans les pièces suivantes, mais ils sont de gens moins connus, moins classés. Ici, c'est mon salon carré. J'achète des jeunes en ce moment, des tout jeunes, et je les mets en réserve dans les appartements intimes, en attendant le moment où les auteurs seront célèbres. » Puis il prononça, tout bas, « C'est l'instant d'acheter des tableaux. Les peintres crèvent de faim. Et non, pas le sou, pas le sou. » Mais Duroy ne voyait rien, entendait sans comprendre. Madame de Marelle était là, derrière lui. Que devait-il faire? S'il la saluait, n'allait-elle point lui tourner le dos ou lui jeter quelque insolence? S'il ne s'approchait pas d'elle, que penserait-on? Il se dit « Je vais toujours gagner du temps. » Il était tellement ému qu'il eut l'idée un moment de simuler une indisposition subite qui lui permettrait de s'en aller. La visite des murs était finie, le patron alla reposer sa lampe et saluer la dernière venue, tandis que Duroy recommençait tout seul l'examen des toiles, comme s'il ne se fût pas lassé de les admirer. Il avait l'esprit bouleversé. Que devait-il faire? Il entendait les voix, il distinguait la conversation. Madame Forestier l'appela. « Dites donc, monsieur Duroy !» Il courut vers elle. C'était pour lui recommander une amie qui donnait une fête et qui aurait bien voulu une citation dans les échos de la vie française. Il balbutiait. « Mais certainement, madame, certainement !» Madame de Marelle se trouvait maintenant tout près de lui. Il n'osait point se retourner pour s'en aller. Tout à coup, il se crut devenu fou. Elle avait dit à haute voix « Bonjour, belle amie. Vous ne me reconnaissez donc plus ?» Il pivota sur ses talons avec rapidité. Elle se tenait debout devant lui, souriante, l'œil plein de gaieté et d'affection, et elle lui tendit la main. Il la prit en tremblant, craignant encore quelques ruses et quelques perfidies. Elle ajouta avec sérénité « Que devenez-vous? On ne vous voit plus ?» Il bégayait sans parvenir à reprendre son sang-froid. « Mais j'ai eu beaucoup à faire, madame, beaucoup à faire.
Monsieur Walter m'a confié un nouveau service qui me donne énormément d'occupation. » Elle répondit, en le regardant toujours en face, sans qu'il pût découvrir dans son œil autre chose que de la bienveillance. « Je le sais, mais ce n'est pas une raison pour oublier vos amis. » Ils furent séparés par une grosse dame qui entrait, une grosse dame décolletée, aux bras rouges, aux joues rouges, vêtue et coiffée avec prétention, et marchant si lourdement qu'on sentait, à la voir aller, le poids et l'épaisseur de ses cuisses. Comme on paraissait la traiter avec beaucoup d'égard, Duroy demanda à madame Forestier « Quelle est cette personne ?»« La vicomtesse de Percemur, celle qui signe patte blanche. » Il fut stupéfait et saisi par une envie de rire. « Patte blanche, patte blanche ! Moi qui voyais en pensée une jeune femme comme vous, c'est ça, patte blanche? Ah, elle est bien bonne, bien bonne. » Un domestique apparut dans la porte et annonça « Madame est servie. » Le dîner fut banal et gai, un de ces dîners où l'on parle de tout sans rien dire. Duroy se trouvait entre la fille aînée du patron, la laide, mademoiselle Rose, et madame de Marelle. Ce dernier voisinage le gênait un peu, bien qu'elle eût l'air fort à l'aise et causât avec son esprit ordinaire. Il se troubla d'abord, contraint, hésitant, comme un musicien qui a perdu le ton. Peu à peu, cependant, l'assurance lui revenait, et leurs yeux, se rencontrant sans cesse, s'interrogeaient, mêlaient leurs regards, d'une façon intime, presque sensuelle, comme autrefois. Tout à coup, il crut sentir, sous la table, quelque chose effleurer son pied. Il avança doucement la jambe et rencontra celle de sa voisine qui ne recula point à ce contact. Ils ne parlaient pas en ce moment, tournés tous deux vers leurs autres voisins. Duroy, le cœur battant, poussa un peu plus son genou. Une pression légère lui répondit. Alors, il comprit que leurs amours recommençaient. Que dirent-ils ensuite? Pas grand-chose, mais leurs lèvres frémissaient chaque fois qu'ils se regardaient. Le jeune homme, cependant, voulant être aimable pour la fille de son patron, lui adressait une phrase de temps en temps. Elle y répondait comme l'aurait fait sa mère, n'hésitant jamais sur ce qu'elle devait dire. À la droite de M. Walter, la vicomtesse de Percemur prenait des allures de princesse, et Duroy, s'égayant à la regarder, demanda tout bas à madame de Marelle « Est-ce que vous connaissez l'autre, celle qui signe Domino Rose ?»« Oui, parfaitement, la baronne de Livard. »« Est-elle du même cru ?»« Non, mais aussi drôle. Une grande sèche, 60 ans, frison faux, dents à l'anglaise, esprit de la Restauration, toilette même époque. Où ont-ils déniché ces phénomènes de l'être? Les épaves de la noblesse sont toujours recueillies par les bourgeois parvenus. Pas d'autre raison? Aucune autre. » Puis une discussion politique commença entre le patron, les deux députés, Norbert de Varenne et Jacques Rival, et elle dura jusqu'au dessert. Quand on fut retourné dans le salon, Duroy s'approcha de nouveau de madame de Marelle et, la regardant au fond des yeux, « Voulez-vous que je vous reconduise ce soir ?»« Non. »« Pourquoi ?»« Parce que monsieur Laroche-Mathieu, qui est mon voisin, me laisse à ma porte chaque fois que je dîne ici. Quand vous verrai-je ? Venez déjeuner avec moi demain. » Et ils se séparèrent, sans rien dire de plus. Duroy ne resta pas tard, trouvant monotone la soirée. Comme il descendait l'escalier, il rattrapa Norbert de Varenne, qui venait aussi de partir. Le vieux poète lui prit le bras. N'ayant plus à redouter de rivalité dans le journal, leur collaboration étant essentiellement différente, il témoignait maintenant au jeune homme une bienveillance d'aïeul. « Eh bien, vous allez me reconduire un bout de chemin, dit-il. » Duroy répondit « Avec joie, cher maître. » Et ils se mirent en route, en descendant le boulevard Malesherbes, à petits pas.
Paris était presque désert, cette nuit-là, une nuit froide, une de ces nuits qu'on dirait plus vastes que les autres, où les étoiles sont plus hautes, où l'air semble apporter, dans ses souffles glacés, quelque chose venu de plus loin que les astres. Les deux hommes ne parlèrent point dans les premiers moments, puis Duroy, pour dire quelque chose, prononça « Ce monsieur Laroche-Mathieu a l'air fort intelligent et fort instruit. » Le vieux poète murmura « Vous trouvez ?» Le jeune homme, surpris, hésitait. « Mais oui, il passe d'ailleurs pour un des hommes les plus capables de la Chambre. »« C'est possible. Dans le royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Tous ces gens-là, voyez-vous, sont des médiocres, parce qu'ils ont l'esprit entre deux murs, l'argent et la politique. Ce sont des cuistres, mon cher, avec qui il est impossible de parler de rien de ce que nous aimons. Leur intelligence est à fond de vase, ou plutôt à fond de dépotoir, comme la Seine à Asnières. C'est qu'il est difficile de trouver un homme qui ait de l'espace dans la pensée, qui vous donne la sensation de ces grandes haleines du large qu'on respire sur les côtes de la mer. J'en ai connu quelques-uns, et ils sont morts. Norbert de Varenne parlait d'une voix claire mais retenue, qui aurait sonné dans le silence de la nuit s'il l'avait laissé s'échapper. Il semblait surexcité et triste, d'une de ces tristesses qui tombent parfois sur les âmes et les rendent vibrantes comme la terre sous la gelée. Il reprit « Qu'importe d'ailleurs, un peu plus ou un peu moins de génie, puisque tout doit finir. » Et il se tut. Duroy, qui se sentait le cœur gai ce soir-là, dit en souriant « Vous avez du noir aujourd'hui, cher maître. » Le poète répondit « J'en ai toujours, mon enfant, et vous en aurez autant que moi dans quelques années. La vie est une côte. Tant qu'on monte, on regarde le sommet et on se sent heureux. Mais lorsqu'on arrive en haut, on aperçoit tout d'un coup la descente et la fin, qui est la mort. Ça va lentement quand on monte, mais ça va vite quand on descend. À votre âge, on est joyeux, on espère tant de choses, qui n'arrivent jamais d'ailleurs. Au mien, on n'attend plus rien que la mort. » Duroy se mit à rire. « Bigre, vous me donnez froid dans le dos ?» Norbert de Varenne reprit. « Non, vous ne me comprenez pas aujourd'hui, mais vous vous rappellerez plus tard ce que je vous dis en ce moment. Il arrive un jour, voyez-vous, et il arrive de bonne heure pour beaucoup, où c'est fini de rire, comme on dit, parce que derrière tout ce qu'on regarde, c'est la mort qu'on aperçoit. Oh, vous ne comprenez même pas ce mot-là, vous, la mort. À votre âge, ça ne signifie rien. Au mien, il est terrible. Oui, on le comprend tout d'un coup. On ne sait pas pourquoi, ni à propos de quoi. Et alors tout change d'aspect dans la vie. Moi, depuis 15 ans, je la sens, qui me travaille, comme si je portais en moi une bête rongeuse. Je l'ai sentie peu à peu, mois par mois, heure par heure, me dégrader ainsi qu'une maison qui s'écroule. Elle m'a défiguré si complètement que je ne me reconnais pas. Je n'ai plus rien de moi l'homme radieux, frais et fort que j'étais à 30 ans. Je l'ai vue teindre en blanc mes cheveux noirs, et avec quelle lenteur savante et méchante elle m'a pris, ma peau ferme, mes muscles, mes dents, tout mon corps de jadis, ne me laissant qu'une âme désespérée, qu'elle enlèvera bientôt aussi. Oui, elle m'a émietté, la gueuse, et elle a accompli doucement et terriblement
la longue destruction de mon être, seconde par seconde. Et maintenant, je me sens mourir en tout ce que je fais. Chaque pas m'approche d'elle, chaque mouvement, chaque souffle hâte son odieuse besogne. Respirer, dormir, boire, manger, travailler, rêver, tout ce que nous faisons, c'est mourir. Vivre enfin, c'est mourir. Oh, où serait cela? Si vous réfléchissiez seulement un quart d'heure, vous la verriez. Qu'attendez-vous? De l'amour? Encore quelques baisers, et vous serez impuissant. Et puis, après, de l'argent. Pour quoi faire? Pour payer des femmes. Joli bonheur. Pour manger beaucoup, devenir obèse et crier des nuits entières sous les morsures de la goutte. Et puis encore, de la gloire. À quoi cela sert-il quand on ne peut plus l'accueillir sous forme d'amour? Et puis après, toujours la mort pour finir. Moi maintenant, je la vois de si près que j'ai souvent envie d'étendre les bras pour la repousser. Elle couvre la terre et emplit l'espace. Je la découvre partout. Les petites bêtes écrasées sur les routes, les feuilles qui tombent, le poil blanc aperçu dans la barbe d'un ami, me ravagent le cœur et me crient « La voilà !» Elle me gâte tout ce que je fais, tout ce que je vois, ce que je mange et ce que je bois, tout ce que j'aime, les clairs de lune, les levées de soleil, la grande mer, les belles rivières et l'air des soirs d'été, si doux à respirer. Il allait doucement, un peu essoufflé, rêvant tout haut, oubliant presque qu'on l'écoutait. Il reprit, et jamais un être ne revient, jamais. On garde les moules des statues, les empreintes qui refont toujours des objets pareils, mais mon corps, mon visage, mes pensées, mes désirs ne reparaîtront jamais. Et pourtant il naîtra des millions, des milliards d'êtres qui auront dans quelques centimètres carrés un nez, des yeux, un front, des joues et une bouche comme moi, et aussi une âme comme moi, sans que jamais je revienne, moi, sans que jamais même quelque chose de moi, reconnaissable, reparaisse dans ces créatures innombrables et différentes, indéfiniment différentes, bien que pareilles à peu près. À quoi se rattacher? Vers qui jeter des cris de détresse? À quoi pouvons-nous croire? Toutes les religions sont stupides, avec leur morale puérile et leurs promesses égoïstes, monstrueusement bêtes. La mort seule est certaine. Il s'arrêta, prit du roi par les deux extrémités du col de son pardessus, et, d'une voix lente, « Pensez à tout cela, jeune homme, pensez-y pendant des jours, des mois et des années. Et vous verrez l'existence d'une autre façon. Essayez donc de vous dégager de tout ce qui vous enferme. Faites cet effort surhumain de sortir vivant de votre corps, de vos intérêts, de vos pensées et de l'humanité tout entière pour regarder ailleurs. Et vous comprendrez combien ont peu d'importance les querelles des romantiques et des naturalistes et la discussion du budget. Il se remit à marcher d'un pas plus rapide, mais aussi vous sentirez l'effroyable détresse des désespérés. Vous vous débattrez, éperdus, noyés dans les incertitudes. Vous crierez
à l'aide, de tous les côtés, et personne ne vous répondra. Vous tendrez les bras, vous appellerez pour être secouru, aimé, consolé, sauvé, et personne ne viendra. Pourquoi souffrons-nous ainsi? C'est que nous étions nés, sans doute, pour vivre davantage selon la matière et moins selon l'esprit. Mais, à force de penser, une disproportion s'est faite entre l'état de notre intelligence agrandie et les conditions immuables de notre vie. Regardez les gens médiocres, à moins de grands désastres tombant sur eux, et se trouvent satisfaits, sans souffrir du malheur commun. Les bêtes non plus ne le sentent pas. Il s'arrêta encore, réfléchit quelques secondes, puis, d'un air las et résigné, « Moi, je suis un être perdu. Je n'ai ni père, ni mère, ni frère, ni sœur, ni femme, ni enfant, ni Dieu. » Il ajouta, après un silence, « Je n'ai que la rime. » Puis, levant la tête vers le firmament, où luisait la face pâle de la pleine lune, il déclama « Et je cherche le mot de cet obscur problème, dans le ciel noir et vide, où flotte un astre blême. » Ils arrivaient au pont de la Concorde, ils le traversèrent en silence, puis ils longèrent le palais Bourbon. Norbert de Varenne se remit à parler. « Mariez-vous, mon ami. Vous ne savez pas ce que c'est que de vivre seul à mon âge. La solitude aujourd'hui m'emplit d'une angoisse horrible. La solitude dans le logis, auprès du feu, le soir. Il me semble alors que je suis seul sur la terre, affreusement seul, mais entouré de dangers vagues, de choses inconnues et terribles. Et la cloison qui me sépare de mon voisin que je ne connais pas m'éloigne de lui autant que des étoiles aperçues par ma fenêtre. Une sorte de fièvre m'envahit, une fièvre de douleur et de crainte, et le silence des murs m'épouvante. Il est si profond et si triste, le silence de la chambre où l'on vit seul. Ce n'est pas seulement un silence autour du corps, mais un silence autour de l'âme. Et, quand un meuble craque, on tressaille jusqu'au cœur, car aucun bruit n'est attendu dans ce morne logis. » Il se tut encore une fois, puis ajouta « Quand on est vieux, ce serait bon tout de même, des enfants. » Ils étaient arrivés vers le milieu de la rue de Bourgogne. Le poète s'arrêta devant une haute maison, sonna, serra la main de Duroy et lui dit « Oubliez tout ce rabâchage de vieux, jeune homme, et vivez selon votre âge. Adieu. » Et il disparut dans le corridor noir. Duroy se remit en route, le cœur serré. Il lui semblait qu'on venait de lui montrer quelque trou plein d'ossements, un trou inévitable où il lui faudrait tomber un jour. Il murmura « Bigre, ça ne doit pas être gai chez lui. Je ne voudrais pas un fauteuil de balcon pour assister au défilé de ses idées, non d'un chien. » Mais, s'étant arrêté pour laisser passer une femme parfumée qui descendait de voiture et rentrait chez elle, il aspira d'un grand souffle avide la senteur de verveine et d'iris envolée dans l'air. Ses poumons et son cœur palpitèrent brusquement d'espérance et de joie, et le souvenir de Madame de Marelle qu'il reverrait le lendemain l'envahit des pieds à la tête. Tout lui souriait, la vie l'accueillait avec tendresse. Comme c'était bon, la réalisation des espérances. Il s'endormit dans l'ivresse et se leva de bonne heure pour faire un tour à pied dans l'avenue du Bois de Boulogne avant d'aller à son rendez-vous. Le vent ayant changé,
Le temps s'était adouci pendant la nuit, et il faisait une tiédeur et un soleil d'avril. Tous les habitués du bois étaient sortis ce matin-là, cédant à l'appel du ciel clair et doux. Duroy marchait lentement, buvant l'air léger, savoureux comme une friandise de printemps. Il passa l'arc de triomphe de l'Étoile et s'engagea dans la grande avenue du côté opposé aux cavaliers. Il les regardait, trottant ou galopant, hommes et femmes, les riches du monde. Et c'est à peine s'il les enviait maintenant. Il les connaissait presque tous de nom, savait le chiffre de leur fortune et l'histoire secrète de leur vie, ses fonctions ayant fait de lui une sorte d'almanach des célébrités et des scandales parisiens. Les Amazones passaient, minces et moulées, dans le drap sombre de leur taille, avec ce quelque chose de hautain et d'inabordable qu'ont beaucoup de femmes à cheval. Et Duroy s'amusait à réciter à mi-voix, comme on récite des litanies dans une église, les noms, titres et qualités des amants qu'elles avaient eus ou qu'on leur prêtait, et quelquefois même, au lieu de dire « Baron de Tanquelet, prince de la Tour Enguerrand », il murmurait « Côté Lesbos, Louise Michaud du Vaudeville, Rose Marquetin de l'Opéra ». Ce jeu l'amusait beaucoup, comme s'il eût constaté, sous les sévères apparences, l'éternelle et profonde infamie de l'homme, et que cela l'eût réjoui, excité, consolé. Puis il prononça tout haut « Tas d'hypocrites !» et il chercha de l'œil les cavaliers sur qui couraient les plus grosses histoires. Il en vit beaucoup soupçonner de tricher au jeu, pour qui les cercles, en tout cas, étaient la grande ressource, la seule ressource suspecte à coup sûr. D'autres, fort célèbres, y vivaient uniquement des rentes de leurs femmes, c'était connu. D'autres, des rentes de leurs maîtresses, on l'affirmait. Beaucoup avaient payé leurs dettes, acte honorable, sans qu'on eût jamais deviné d'où leur était venu l'argent nécessaire, mystère bien louche. Il vit des hommes de finance dont l'immense fortune avait un vol pour origine, et qu'on recevait partout, dans les plus nobles maisons. Puis des hommes si respectés que les petits bourgeois se découvraient sur leur passage, mais dont les tripotages effrontés dans les grandes entreprises nationales n'étaient un mystère pour aucun de ceux qui savaient les dessous du monde. Tous avaient l'air hautain, la lèvre fière, l'œil insolent, ceux à favoris et ceux à moustache. Duroy riait toujours, répétant « C'est du propre, tas de crapules, tas d'escarpes ». Mais une voiture passa, découverte, basse et charmante, traînée au grand trot par deux minces chevaux blancs dont la crinière et la queue voltigeaient, et conduite par une petite jeune femme blonde, une courtisane connue qui avait deux grooms assis derrière elle. Duroy s'arrêta avec une envie de saluer et d'applaudir cette parvenue de l'amour qui étalait avec audace dans cette promenade et à cette heure des hypocrites aristocrates le luxe crâne gagné sur ses draps. Il sentait peut-être vaguement qu'il y avait quelque chose de commun entre eux, un lien de nature, qu'ils étaient de même race, de même âme, et que son succès aurait des procédés audacieux de même ordre. Il revint plus doucement, le cœur chaud de satisfaction, et il arriva, un peu avant l'heure, à la porte de son ancienne maîtresse. Elle le reçut, les lèvres tendues, comme si aucune rupture n'avait eu lieu, et elle oublia même, pendant quelques instants, la sage prudence qu'elle opposait chez elle à leurs caresses. Puis elle lui dit, en baisant les bouts frisés de ses moustaches, « Tu ne sais pas l'ennui qui m'arrive, mon chéri? J'espérais une bonne lune de miel, et voilà mon mari qui me tombe sur le dos pour 6 semaines. Il a pris un congé, mais je ne veux pas rester 6 semaines sans te voir, surtout après notre petite brouille. Et voilà comment j'ai arrangé les choses. Tu viendras me demander à dîner lundi, je lui ai déjà parlé de toi, je te présenterai. » Duroy hésitait, un peu perplexe,
ne s'étant jamais trouvé encore en face d'un homme dont il possédait la femme. Il craignait que quelque chose le trahît, un peu de gêne, un regard, n'importe quoi. Il balbutiait « Non, j'aime mieux ne pas faire la connaissance de ton mari. » Elle insista, fort étonnée, debout devant lui et ouvrant des yeux naïfs. « Mais pourquoi? Quelle drôle de chose! Ça arrive tous les jours, ça! Je ne t'aurais pas cru si nigaud, par exemple. » Il fut blessé. « Eh bien, soit, je viendrai dîner lundi. » Elle ajouta « Pour que ce soit bien naturel, j'aurai les forestiers. Ça ne m'amuse pourtant pas de recevoir du monde chez moi. » Jusqu'au lundi, Duroy ne pensa plus guère à cette entrevue. Mais voilà qu'en montant l'escalier de madame de Marelle, il se sentit étrangement troublé. Non pas qu'il lui répugnât de prendre la main de ce mari, de boire son vin et de manger son pain, mais il avait peur de quelque chose, sans savoir de quoi. On le fit entrer dans le salon, et il attendit, comme toujours. Puis la porte de la chambre s'ouvrit, et il aperçut un grand homme à barbe blanche, décoré, grave et correct, qui vint à lui avec une politesse minutieuse. « Ma femme m'a souvent parlé de vous, monsieur, et je suis charmé de faire votre connaissance. » Duroy s'avança, en tâchant de donner à sa physionomie un air de cordialité expressive, et il serra, avec une énergie exagérée, la main tendue de son hôte. Puis, s'étant assis, et ne trouva rien à lui dire, M. de Marelle remit un morceau de bois au feu et demanda « Voici longtemps que vous vous occupez de journalisme ?» Duroy répondit « Depuis quelques mois seulement. »« Ah, vous avez marché vite ?»« Oui, assez vite. » Et il se mit à parler, au hasard, sans trop songer à ce qu'il disait, débitant toutes les banalités en usage entre gens qui ne se connaissent point. Il se rassurait maintenant et commençait à trouver la situation fort amusante. Il regardait la figure sérieuse et respectable de M. de Marelle avec une envie de rire sur les lèvres, en pensant « Toi, je te fais cocu, mon vieux, je te fais cocu !» Et une satisfaction intime, vicieuse, le pénétrait. Une joie de voleur qui a réussi et qu'on ne soupçonne pas. Une joie fourbe, délicieuse. Il avait envie, tout à coup, d'être l'ami de cet homme, de gagner sa confiance, de lui faire raconter les choses secrètes de sa vie. Madame de Marelle entra brusquement, et, les ayant couverts d'un coup d'œil souriant et impénétrable, elle alla vers Duroy, qui n'osa point, devant le mari, lui baiser la main, ainsi qu'il le faisait toujours. Elle était tranquille et gaie, comme une personne habituée à tout, qui trouvait cette rencontre naturelle et simple en sa rouerie native et franche. Laurine apparut et vint, plus sagement que de coutume, tendre son front à Georges, la présence de son père l'intimidant. Sa mère lui dit « Eh bien, tu ne l'appelles plus belle amie aujourd'hui ?» Et l'enfant rougit, comme si on venait de commettre une grosse indiscrétion, de révéler une chose qu'on ne devait pas dire, de dévoiler un secret intime et un peu coupable de son cœur. Quand les forestiers arrivèrent, on fut effrayé de l'état de Charles. Il avait maigri et pâli affreusement en une semaine, et il toussait sans cesse. Il annonça d'ailleurs qu'il partait pour Cannes le jeudi suivant, sur l'ordre formel du médecin. Ils se retirèrent de bonne heure, et Duroy dit en hochant la tête « Je crois qu'il file un bien mauvais coton. Il ne fera pas de vieux os. » Madame de Marelle affirma avec sérénité « Oh, il est perdu. En voilà un qui avait eu de la chance de trouver une femme comme la sienne. » Duroy demanda « Elle l'aide beaucoup ?»« C'est-à-dire qu'elle fait tout. Elle est au courant de tout. Elle connaît tout le monde, sans avoir l'air de voir personne. Elle obtient ce qu'elle veut, comme elle veut, et quand elle veut. Oh, elle est fine, adroite, et intrigante comme aucune, celle-là. En voilà un trésor pour un homme qui veut parvenir. » Georges reprit « Elle se remariera bien vite, sans doute. » Madame de Marelle répondit « Oui,
Je ne serais même pas étonné qu'elle eût en vue quelqu'un, un député, à moins qu'il ne veuille pas, car il y aurait peut-être de gros obstacles, moraux. Enfin voilà, je ne sais rien. Monsieur de Marelle grommela avec une lente impatience. « Tu laisses toujours soupçonner un tas de choses que je n'aime pas. Ne nous mêlons jamais des affaires des autres. Notre conscience nous suffit à gouverner. Ce devrait être une règle pour tout le monde. » Duroy se retira, le cœur troublé et l'esprit plein de vagues combinaisons. Il alla le lendemain faire une visite aux forestiers, et il les trouva terminant leurs bagages. Charles, étendu sur un canapé, exagérait la fatigue de sa respiration et répétait « Il y a un mois que je devrais être parti. » Puis il fit à Duroy une série de recommandations pour le journal, bien que tout fût réglé et convenu avec M. Walter. Quand Georges s'en alla, il serra énergiquement les mains de son camarade. « Eh bien, mon vieux, à bientôt !» Mais, comme Madame Forestier le reconduisait jusqu'à la porte, il lui dit vivement « Vous n'avez pas oublié notre pacte. Nous sommes des amis et des alliés, n'est-ce pas? Donc, si vous avez besoin de moi, en quoi que ce soit, n'hésitez point. Une dépêche ou une lettre, et j'obéirai. » Elle murmura « Merci, je n'oublierai pas. » Et son œil aussi lui dit « Merci » d'une façon plus profonde et plus douce. Comme Duroy descendait l'escalier, il rencontra, montant à pas lents, M. de Vaudrec, qu'une fois déjà il avait vu chez elle. Le comte semblait triste. De ce départ, peut-être. Voulant se montrer homme du monde, le journaliste le salua avec empressement. L'autre rendit avec courtoisie, mais d'une manière un peu fière. Le ménage forestier partit le jeudi soir. Chapitre 7. La disparition de Charles donna à Duroy une importance plus grande dans la rédaction de la Vie française. Il signa quelques articles de fond, tout en signant aussi ses échos, car le patron voulait que chacun gardât la responsabilité de sa copie. Il eut quelques polémiques dont il se tira avec esprit, et ses relations constantes avec les hommes d'État le préparaient peu à peu à devenir à son tour un rédacteur politique adroit et perspicace. Il ne voyait qu'une tâche dans tout son horizon. Elle venait d'un petit journal frondeur qui l'attaquait constamment, ou plutôt qui attaquait en lui le chef des Échos de la Vie française. Le chef des Échos à surprise de M. Walter, disait le rédacteur anonyme de cette feuille appelée La Plume. C'était, chaque jour, des perfidies, des traits mordants, des insinuations de toute nature. Jacques Rival dit un jour à Duroy « Vous êtes patient ?» L'autre balbutia « Que voulez-vous? Il n'y a pas d'attaque directe. » Or, un après-midi, comme il entrait dans la salle de rédaction, Boisrenard lui tendit le numéro de La Plume. « Tenez, il y a encore une note désagréable pour vous. »« Ah? À propos de quoi? »« Oh, à propos de rien. De l'arrestation d'une dame Aubert par un agent des mœurs. » Georges prit le journal qu'on lui tendait et lut sous ce titre « Duroy s'amuse ». L'illustre reporter de la Vie française nous apprend aujourd'hui que la dame Aubert, dont nous avons annoncé l'arrestation par un agent de l'odieuse brigade des mœurs, n'existe que dans notre imagination. Or, la personne en question demeure 18 rue de l'Écureuil à Montmartre. Nous comprenons trop d'ailleurs quel intérêt ou quels intérêts peuvent avoir les agents de la banque Walter à soutenir ceux du préfet de police qui tolèrent leur commerce. Quant au reporter dont il s'agit, il ferait mieux de nous donner quelqu'une de ces bonnes nouvelles à sensation dont il a le secret.
Nouvelles de mort démenties le lendemain, nouvelles de batailles qui n'ont pas eu lieu, annonces de paroles graves prononcées par des souverains qui n'ont rien dit, toutes les informations enfin qui constituent les profits Walter, ou même quelqu'une des petites indiscrétions sur des soirées de femmes à succès ou sur l'excellence de certains produits qui sont d'une grande ressource à quelques-uns de nos confrères. Le jeune homme demeurait interdit, plus qu'irrité, comprenant seulement qu'il y avait là-dedans quelque chose de fort désagréable pour lui. Boisrenard reprit « Qui vous a donné cet écho ?» Duroy cherchait, ne se rappelant plus, puis tout à coup, le souvenir lui revint. « Ah oui, c'est Saint-Potin !» Puis il relut l'alinéa de la plume, et il rougit brusquement, révolté par l'accusation de vénalité. Il s'écria « Comment? On prétend que je suis payé pour… » Boisrenard l'interrompit. « Dame, oui. C'est embêtant pour vous. Le patron est fort sur l'œil à ce sujet. Ça pourrait arriver si souvent dans les échos. » Saint-Potin, justement, entrait. Duroy courut à lui. « Vous avez lu la note de la plume ?»« Oui, et je viens de chez la dame Aubert. Elle existe parfaitement, mais elle n'a pas été arrêtée. Ce bruit n'a aucun fondement. » Alors, Duroy s'élança chez le patron, qu'il trouva un peu froid, avec un œil soupçonneux. Après avoir écouté le cas, M. Walter répondit « Allez vous-même chez cette dame et démentez, de façon qu'on n'écrive plus de pareilles choses sur vous. Je parle de ce qui suit. C'est fort ennuyeux pour le journal, pour moi et pour vous. Pas plus que la femme de César, un journaliste ne doit être soupçonné. » Duroy monta en fiacre avec Saint-Potin pour guide, et il cria au cocher « 18 rue de l'Écureuil, à Montmartre. » C'était dans une immense maison, dont il fallut escalader les 6 étages. Une vieille femme en caraco de laine vint leur ouvrir. « Qu'est-ce que vous me voulez ?» dit-elle en apercevant Saint-Potin. Il répondit « Je vous amène monsieur qui est inspecteur de police et qui voudrait bien savoir votre affaire. » Alors elle les fit entrer en racontant « Il en est encore revenu 2 depuis vous, pour un journal, je ne sais point lequel. » Puis, se tournant vers Duroy, « Donc c'est monsieur qui désire savoir ?»« Oui, est-ce que vous avez été arrêté par un agent des mœurs ?» Elle leva les bras. « Jamais de la vie, mon bon monsieur, jamais de la vie. Voilà la chose. J'ai un boucher qui sert bien, mais qui pèse mal. Je m'en ai aperçu souvent sans rien dire. Mais l'autre jour, comme je lui demandais 2 livres de côtelettes, vu que j'aurais ma fille et mon gendre, je m'aperçois qu'il me pèse des os de déchets. Des os de côtelettes, c'est vrai, mais pas des miennes. J'aurais pu en faire du ragoût, c'est encore vrai. Mais quand je demande des côtelettes, c'est pas pour avoir le déchet des autres. Je refuse donc. Alors il me traite de vieux rat. Je lui réplique vieux fripon. Bref, de fil en aiguille, nous nous sommes tant chamaillés qu'il y avait plus de 100 personnes devant la boutique et qui riaient. Tant qu'enfin, un agent fut attiré et nous invita à nous expliquer chez le commissaire. Nous y fûmes et on nous renvoya dos à dos. Moi, depuis, je me sers ailleurs et je ne passe même plus devant la porte pour éviter des esclandres. Elle se tut. Duroy demanda « C'est tout ?» « C'est toute la vérité, mon cher monsieur. » Et, lui ayant offert un verre de cassis qu'il refusa de boire, la vieille insista pour qu'on parlât dans le rapport des fausses pesées du boucher. De retour au journal, Duroy rédigea sa réponse. Un écrivaillon anonyme de La Plume, s'en étant arraché une, me cherche noise au sujet d'une vieille femme qu'il prétend avoir été arrêtée par un agent des mœurs, ce que je nie. J'ai vu moi-même la dame Aubert, âgée de 60 ans au moins, et elle m'a raconté par le menu sa querelle avec un boucher au sujet d'une pesée de côtelettes, ce qui nécessita une explication devant le commissaire de police. Voilà toute la vérité.
Quant aux insinuations du rédacteur de la Plume, je les méprise. On ne répond pas d'ailleurs à de pareilles choses quand elles sont écrites sous le masque. Georges Duroy. Monsieur Walter et Jacques Rival, qui venaient d'arriver, trouvèrent cette note suffisante, et il fut décidé qu'elle passerait le jour même à la suite des Échos. Duroy rentra tôt chez lui, un peu agité, un peu inquiet. Qu'allait répondre l'autre? Qui était-il? Pourquoi cette attaque brutale? Avec les mœurs brusques des journalistes, cette bêtise pouvait aller loin, très loin. Il dormit mal. Quand il relut sa note dans le journal, le lendemain, il la trouva plus agressive, imprimée que manuscrite. Il aurait pu, lui semblait-il, atténuer certains termes. Il fut fiévreux tout le jour, et il dormit mal encore la nuit suivante. Il se leva dès l'aurore pour chercher le numéro de la Plume qui devait répondre à sa réplique. Le temps s'était remis au froid, il gelait dur. Les ruisseaux, saisis comme ils coulaient encore, déroulaient le long des trottoirs 2 rubans de glace. Les journaux n'étaient point arrivés chez les marchands, et Duroy se rappela, le jour de son premier article, les souvenirs d'un chasseur d'Afrique. Ses mains et ses pieds s'engourdissaient, devenaient douloureux, au bout des doigts surtout, et il se mit à courir en rond autour du kiosque vitré, où la vendeuse, accroupie sur sa chaufferette, ne laissait voir, par la petite fenêtre, qu'un nez et des joues rouges dans un capuchon de laine. Enfin, le distributeur de feuilles publiques passa le paquet attendu par l'ouverture du carreau, et la bonne femme tendit à Duroy la Plume grande ouverte. Il chercha son nom d'un coup d'œil et ne vit rien d'abord. Il respirait déjà quand il aperçut la chose enfermée entre 2 tirets. Le sieur Duroy de la vie française nous donne un démenti, et, en nous démentant, il ment. Il avoue cependant qu'il existe une femme Aubert et qu'un agent l'a conduite à la police. Il ne reste donc qu'à ajouter 2 mots, des mœurs, après le mot agent, et c'est dit. Mais la conscience de certains journalistes est au niveau de leur talent, et je signe Louis Langremont. Alors, le cœur de Georges se mit à battre violemment, et il rentra chez lui pour s'habiller, sans trop savoir ce qu'il faisait. Donc, on l'avait insulté, et d'une telle façon qu'aucune hésitation n'était possible. Pourquoi? Pour rien, à propos d'une vieille femme qui s'était querellée avec son boucher. Il s'habilla bien vite et se rendit chez M. Walter, quoiqu'il fût à peine 8 heures du matin. M. Walter, déjà levé, lisait la Plume. « Eh bien, dit-il avec un visage grave, en apercevant Duroy, vous ne pouvez pas reculer. » Le jeune homme ne répondit rien. Le directeur reprit. « Allez tout de suite trouver Rival, qui se chargera de vos intérêts. » Duroy balbutia quelques mots vagues et sortit pour se rendre chez le chroniqueur, qui dormait encore. Il sauta du lit au coup de sonnette, puis, ayant lu l'Écho, « Bigre, il faut y aller. Et qui voyez-vous comme autre témoin? »« Mais je ne sais pas, moi. »« Boisrenard, qu'en pensez-vous? »« Oui, Boisrenard. »« Êtes-vous fort aux armes? »« Pas du tout. »« Ah, diable. Et au pistolet? »« Je tire un peu. »« Bon, vous allez vous exercer pendant que je m'occuperai de tout. Attendez-moi une minute. » Et il passa dans son cabinet de toilette et reparut bientôt, lavé, rasé, correct. « Venez avec moi, dit-il. » Il habitait au rez-de-chaussée d'un petit hôtel, et il fit descendre Duroy dans la cave. Une cave énorme, convertie en salle d'art mais en tir, toutes les ouvertures sur la rue étant bouchées. Après avoir allumé une ligne de becs de gaz, conduisant jusqu'au fond d'un second caveau, où se dressait un homme de fer peint en rouge et en bleu, il posa sur une table 2 paires de pistolets, d'un système nouveau, se chargeant par la culasse, et il commença les commandements d'une voix brève, comme si on eût été sur le terrain. « Prêt, feu! 1, 2, 3 » Duroy, anéanti, obéissait,
levait le bras, visait, tirait, et comme il atteignait souvent le mannequin en plein ventre, car il s'était beaucoup servi dans sa première jeunesse d'un vieux pistolet d'arçon de son père pour tuer des oiseaux dans la cour, Jacques Rival, satisfait, déclarait « Bien, très bien, vous irez. » Puis il le quitta. « Tirez comme ça jusqu'à midi. Voilà des munitions, n'ayez pas peur de les brûler. Je viendrai vous prendre pour déjeuner et vous donner des nouvelles. » Et il sortit. Resté seul, Duroy tira encore quelques coups, puis il s'assit et se mit à réfléchir. Comme c'était bête tout de même, ces choses-là. Qu'est-ce que ça prouvait? Un filou était-il moins un filou après s'être battu? Que gagnait un honnête homme insulté à risquer sa vie contre une crapule? Et son esprit, vagabondant dans le noir, se rappela les choses dites par Norbert de Varenne sur la pauvreté d'esprit des hommes, la médiocrité de leurs idées et de leurs préoccupations, la niaiserie de leur morale. Et il déclara tout haut « Comme il a raison, sacristi !» Puis il sentit qu'il avait soif, et, ayant entendu un bruit de gouttes d'eau derrière lui, il aperçut un appareil à douche, et il alla boire au bout de la lance. Puis il se remit à songer. Il faisait triste dans cette cave, triste comme dans un tombeau. Le roulement lointain et sourd des voitures semblait un tremblement d'orage éloigné. Quelle heure pouvait-il être? Les heures passaient là-dedans, comme elles doivent passer au fond des prisons, sans que rien les indique et que rien les marque, sauf les retours du geôlier portant les plats. Il attendit longtemps. Puis, tout d'un coup, il entendit des pas, des voix, et Jacques Rival reparut, accompagné de Boisrenard. Il cria, dès qu'il aperçut Duroy, « C'est arrangé !» L'autre crut l'affaire terminée par quelques lettres d'excuse. Son cœur bondit, et il balbutia, « Ah, merci !» Le chroniqueur reprit, « Ce Langremont est très carré. Il a accepté toutes nos conditions. 25 pas, une balle au commandement en levant le pistolet. On a le bras beaucoup plus sûr ainsi qu'en l'abaissant. Tenez, Boisrenard, voyez ce que je vous disais. » Et, prenant des armes, il se mit à tirer en démontrant comment on conservait bien mieux la ligne en levant le bras. Puis il dit « Maintenant, allons déjeuner, il est midi passé. » Et ils se rendirent dans un restaurant voisin. Duroy ne parlait plus guère. Il mangea pour n'avoir pas l'air d'avoir peur, puis, dans le jour, il accompagna Boisrenard au journal et il fit sa besogne d'une façon distraite et machinale. On le trouva crâne. Jacques Rival vint lui serrer la main vers le milieu de l'après-midi, et il fut convenu que ses témoins le prendraient chez lui en landau le lendemain à 7 heures du matin, pour se rendre au bois du Vésinet, où la rencontre aurait lieu. Tout cela s'était fait si inopinément, sans qu'il y prît part, sans qu'il dît un mot, sans qu'il donnât son avis, sans qu'il acceptât ou refusât, et avec tant de rapidité qu'il demeurait étourdi, effaré, sans trop comprendre ce qui se passait. Il se retrouva chez lui vers 9 heures du soir, après avoir dîné avec Boisrenard, qui ne l'avait point quitté de tout le jour, par dévouement. Dès qu'il fut seul, il marcha pendant quelques minutes, à grands pas vifs, à travers sa chambre. Il était trop troublé pour réfléchir à rien. Une seule idée emplissait son esprit. Un duel demain, sans que cette idée éveillât en lui autre chose qu'une émotion confuse et puissante. Il avait été soldat, il avait tiré sur des Arabes, sans grand danger pour lui d'ailleurs, un peu comme on tire sur un sanglier à la chasse. En somme, il avait fait ce qu'il devait faire. Il s'était montré ce qu'il devait être. On en parlerait, on l'approuverait, on le féliciterait. Puis il prononça à haute voix, comme on parle dans les grandes secousses de pensée. « Quelle brute que cet homme !» Il s'assit et se mit à réfléchir.
Il avait jeté sur sa petite table une carte de son adversaire remise par Rival, afin de garder son adresse. Il l'a relue, comme il l'avait déjà lu 20 fois dans la journée. Louis Langremont, 176 rue Montmartre. Rien de plus. Il examinait ces lettres assemblées qui lui paraissaient mystérieuses, pleines de sens inquiétants. Louis Langremont. Qui était cet homme? De quel âge? De quelle taille? De quelle figure? N'était-ce pas révoltant qu'un étranger, un inconnu, vint ainsi troubler votre vie, tout d'un coup, sans raison, par pur caprice, à propos d'une vieille femme qui s'était querellée avec son boucher? Il répéta encore une fois, à haute voix, « Quelle brute !» Et il demeura immobile, songeant, le regard toujours planté sur la carte. Une colère s'éveillait en lui contre ce morceau de papier, une colère haineuse où se mêlait un étrange sentiment de malaise. C'était stupide, cette histoire-là. Il prit une paire de ciseaux à ongles qui traînaient, et il les piqua au milieu du nom imprimé, comme s'il eût poignardé quelqu'un. Donc, il allait se battre, et se battre au pistolet. Pourquoi n'avait-il pas choisi l'épée? Il en aurait été quitte pour une piqûre au bras ou à la main, tandis qu'avec le pistolet, on ne savait jamais les suites possibles. Il dit « Allons, il faut être crâne ». Le son de sa voix le fit tressaillir, et il regarda autour de lui. Il commençait à se sentir fort nerveux. Il but un verre d'eau, puis se coucha. Dès qu'il fut au lit, il souffla sa lumière et ferma les yeux. Il avait très chaud dans ses draps, bien qu'il fît très froid dans sa chambre, mais il ne pouvait parvenir à s'assoupir. Il se tournait et se retournait, demeurait 5 minutes sur le dos, puis se plaçait sur le côté gauche, puis se roulait sur le côté droit. Il avait encore soif. Il se releva pour boire, puis une inquiétude le saisit. Est-ce que j'aurais peur? Pourquoi son cœur se mettait-il à battre follement à chaque bruit connu de sa chambre? Quand son coucou allait sonner, le petit grincement du ressort lui faisait faire un sursaut, et il lui fallait ouvrir la bouche pour respirer pendant quelques secondes, tant il demeurait oppressé. Il se mit à raisonner en philosophe sur la possibilité de cette chose. Aurais-je peur? Non, certes, il n'aurait pas peur, puisqu'il était résolu à aller jusqu'au bout, puisqu'il avait cette volonté bien arrêtée de se battre, de ne pas trembler. Mais il se sentait si profondément ému qu'il se demanda « Peut-on avoir peur malgré soi ?» Et ce doute l'envahit, cette inquiétude, cette épouvante. Si une force plus puissante que sa volonté, dominatrice, irrésistible, le domptait, qu'arriverait-il? Oui, que pouvait-il arriver? Certes, il irait sur le terrain, puisqu'il voulait y aller. Mais s'il tremblait, s'il perdait connaissance, et il songea à sa situation, à sa réputation, à son avenir. Et un singulier besoin le prit tout à coup de se relever pour se regarder dans sa glace. Il ralluma sa bougie. Quand il aperçut son visage reflété dans le verre poli, il se reconnut à peine, et il lui sembla qu'il ne s'était jamais vu. Ses yeux lui parurent énormes, et il était pâle, certes, il était pâle, très pâle. Tout d'un coup, cette pensée entra en lui à la façon d'une balle. Demain, à cette heure-ci, je serai peut-être mort. Et son cœur se remit à battre furieusement. Il se retourna vers sa couche, et il se vit distinctement, étendu sur le dos, dans ces mêmes draps qu'il venait de quitter. Il avait ce visage creux qu'ont les morts, et cette blancheur des mains qui ne remueront plus. Alors, il eut peur de son lit, et afin de ne plus le voir, il ouvrit la fenêtre pour regarder dehors.
Un froid glacial lui mordit la chair, de la tête aux pieds, et il se recula, haletant. La pensée lui vint de faire du feu. Il l'attisa lentement, sans se retourner. Ses mains tremblaient un peu d'un frémissement nerveux quand elles touchaient les objets. Sa tête s'égarait, ses pensées tournoyantes, hachées, devenaient fuyantes, douloureuses. Une ivresse envahissait son esprit, comme s'il eût bu. Et sans cesse, il se demandait « Que vais-je faire? Que vais-je devenir ?» Il se remit à marcher, répétant d'une façon continue, machinale, « Il faut que je sois énergique, très énergique. » Puis il se dit, « Je vais écrire à mes parents en cas d'accident. » Il s'assit de nouveau, prit un cahier de papier à lettres, traça « Mon cher papa, ma chère maman », puis il jugea ces termes trop familiers dans une circonstance aussi tragique. Il déchira la première feuille et recommença « Mon cher père, ma chère mère, je vais me battre au point du jour. » Et comme il peut arriver que... Il n'osa pas écrire le reste, et se releva d'une secousse. Cette pensée l'écrasait maintenant. Il allait se battre en duel. Il ne pouvait plus éviter cela. Que se passait-il donc en lui? Il voulait se battre, il avait cette intention et cette résolution fermement arrêtée. Et il lui semblait, malgré tout l'effort de sa volonté, qu'il ne pourrait même pas conserver la force nécessaire pour aller jusqu'au lieu de la rencontre. De temps en temps, ses dents s'entrechoquaient dans sa bouche avec un petit bruit sec, et il se demandait « Mon adversaire s'est-il déjà battu? A-t-il fréquenté les tirs? Est-il connu? Est-il classé ?» Il n'avait jamais entendu prononcer ce nom, et cependant, si cet homme n'était pas un tireur au pistolet remarquable, il n'aurait point accepté ainsi, sans hésitation, sans discussion, cette arme dangereuse. Alors, Duroy se figurait leur rencontre, son attitude à lui et la tenue de son ennemi. Il se fatiguait la pensée à imaginer les moindres détails du combat, et tout à coup, il voyait en face de lui ce petit trou noir et profond du canon dont allait sortir une balle. Et il fut pris brusquement d'une crise de désespoir épouvantable. Tout son corps vibrait, parcouru de tressaillements saccadés. Il serrait les dents pour ne pas crier, avec un besoin fou de se rouler par terre, de déchirer quelque chose, de mordre. Mais il aperçut un verre sur sa cheminée, et il se rappela qu'il possédait, dans son armoire, 1 litre d'eau-de-vie presque plein, car il avait conservé l'habitude militaire de tuer le ver chaque matin. Il saisit la bouteille et but, à même le goulot, à longues gorgées, avec avidité. Et il la reposa seulement lorsque le souffle lui manqua. Elle était vidée d'un tiers. Une chaleur, pareille à une flamme, lui brûla bientôt l'estomac, se répandit dans ses membres, raffermit son âme en l'étourdissant. Il se dit « Je tiens le moyen ». Et comme il se sentait maintenant la peau brûlante, il rouvrit la fenêtre. Le jour naissait, calme et glacial. Là-haut, les étoiles semblaient mourir au fond du firmament éclairci, et, dans la tranchée profonde du chemin de fer, les signaux verts, rouges et blancs pâlissaient. Les premières locomotives sortaient du garage et s'en venaient, en sifflant, chercher les premiers trains. D'autres, dans le lointain, jetaient des appels aigus et répétés, leurs cris de réveil, comme font les coqs dans les champs. Duroy pensait « Je ne verrai peut-être plus tout ça ». Mais, comme il sentit qu'il allait de nouveau s'attendrir sur lui-même, il réagit violemment. « Allons, il ne faut songer à rien jusqu'au moment de la rencontre. C'est le seul moyen d'être crâne. » Et il se mit à sa toilette. Il eut encore, en se rasant, une seconde de défaillance, en songeant que c'était peut-être la dernière fois qu'il regardait son visage.
mais il but une nouvelle gorgée d'eau-de-vie et acheva de s'habiller. L'heure qui suivit fut difficile à passer. Il marchait de long en large, en s'efforçant en effet d'immobiliser son âme. Lorsqu'il entendit frapper à sa porte, il faillit s'abattre sur le dos, tant la commotion fut violente. C'étaient ses témoins. Déjà, ils étaient enveloppés de fourrure. Rival déclara, après avoir serré la main de son client, « Il fait un froid de Sibérie. » Puis il demanda, « Ça va bien ?»« Oui, très bien. »« On est calme ?»« Très calme. »« Allons, ça ira. Avez-vous bu et mangé quelque chose ?»« Oui, je n'ai besoin de rien. » Boisrenard, pour la circonstance, portait une décoration étrangère, verte et jaune, que Duroy ne lui avait jamais vue. Ils descendirent. Un monsieur les attendait dans le landau. Rival nomma « Le docteur Lebrumont ». Duroy lui serra la main en balbutiant « Je vous remercie ». Puis il voulut prendre place sur la banquette du devant et il s'assit sur quelque chose de dur qui le fit relever comme si un ressort l'eût redressé. C'était la boîte au pistolet. Rival répétait « Non, au fond, le combattant est le médecin, au fond !» Duroy finit par comprendre et il s'affaissa à côté du docteur. Les deux témoins montèrent à leur tour et le cocher partit. Il savait où on devait aller. Mais la boîte au pistolet gênait tout le monde, surtout Duroy, qui eût préféré ne pas la voir. On essaya de la placer derrière les dos, elle cassait les reins, puis on la mit debout entre Rival et Boisrenard, elle tombait tout le temps. On finit par la glisser sous les pieds. La conversation languissait, bien que le médecin racontât des anecdotes. Rival seul lui répondait. Duroy eût voulu prouver de la présence d'esprit, mais il avait peur de perdre le fil de ses idées, de montrer le trouble de son âme. Et il était hanté par la crainte torturante de se mettre à trembler. La voiture fut bientôt en pleine campagne. Il était 9 heures environ. C'était une de ces rudes matinées d'hiver où toute la nature est luisante, cassante et dure comme du cristal. Les arbres, vêtus de givre, semblent avoir sué de la glace. La terre sonne sous les pas. L'air sec porte au loin les moindres bruits. Le ciel bleu paraît brillant à la façon des miroirs. Et le soleil passe dans l'espace, éclatant et froid lui-même, jetant sur la création gelée des rayons qui n'échauffent rien. Rival disait à Duroy « J'ai pris les pistolets chez Gastine-Renette. Il les a chargés lui-même. La boîte est cachetée. On les tirera au sort d'ailleurs avec ceux de notre adversaire. » Duroy répondit machinalement « Je vous remercie. » Alors, Rival lui fit des recommandations minutieuses, car il tenait à ce que son client ne commît aucune erreur. Il insistait sur chaque point plusieurs fois. « Quand on demandera « Êtes-vous prêts, messieurs ?» vous répondrez d'une voix forte « Oui ». Quand on commandera « Feu », vous élèverez vivement le bras et vous tirerez avant qu'on ait prononcé « 3 ». Et Duroy se répétait mentalement « Quand on commandera « Feu », j'élèverai le bras. Quand on commandera « Feu », j'élèverai le bras. » Il apprenait cela comme les enfants apprennent leurs leçons, en le murmurant à satiété pour se le bien graver dans la tête. « Quand on commandera « Feu », j'élèverai le bras. » Le landau entra sous un bois, tourna à droite dans une avenue, puis encore à droite. Rival, brusquement, ouvrit la portière pour crier au cocher « Là, par ce petit chemin !» Et la voiture s'engagea dans une route à ornières, entre deux taillis, où tremblotaient des feuilles mortes, bordées d'un liséré de glace. Duroy marmottait toujours. « Quand on commandera feu, j'élèverai le bras. » Il pensa qu'un accident de voiture arrangerait tout. Oh, si on pouvait verser, quelle chance! S'il pouvait se casser une jambe! Mais il aperçut, au bout d'une clairière, une autre voiture arrêtée et 4 messieurs qui piétinaient pour s'échauffer les pieds.
et il fut obligé d'ouvrir la bouche, tant sa respiration devenait pénible. Les témoins descendirent d'abord, puis le médecin et le combattant. Rival avait pris la boîte au pistolet et il s'en alla avec Boisrenard vers 2 des étrangers qui venaient à eux. Duroy les vit se saluer avec cérémonie, puis marcher ensemble dans la clairière, en regardant tantôt par terre et tantôt dans les arbres, comme s'ils avaient cherché quelque chose qui aurait pu tomber ou s'envoler. Puis ils comptèrent des pas et enfoncèrent avec grand-peine 2 cannes dans le sol gelé. Ils se réunirent ensuite en groupe, et ils firent les mouvements du jeu de pile ou face, comme des enfants qui s'amusent. Le docteur Lebrumand demandait à Duroy : « Vous vous sentez bien? Vous n'avez besoin de rien ?»« Non, de rien, merci. » Il lui semblait qu'il était fou, qu'il dormait, qu'il rêvait, que quelque chose de surnaturel était survenu, qui l'enveloppait. Avait-il peur? Peut-être, mais il ne savait pas. Tout était changé autour de lui. Jacques Rival revint et lui annonça tout bas avec satisfaction : « Tout est prêt. La chance nous a favorisés pour les pistolets. » Voilà une chose qui était indifférente à Duroy. On lui ôta son pardessus, il se laissa faire. On tâta les poches de sa redingote pour s'assurer qu'il ne portait point de papier ni de portefeuille protecteur. Il répétait en lui-même comme une prière : « Quand on commandera feu, j'élèverai le bras. » Puis on l'amena jusqu'à une des cannes piquées en terre et on lui remit son pistolet. Alors il aperçut un homme, debout, en face de lui, tout près. Un petit homme ventru, chauve, qui portait des lunettes. C'était son adversaire. Il le vit très bien, mais il ne pensait à rien qu'à ceci : « Quand on commandera feu, j'élèverai le bras et je tirerai. » Une voix résonna dans le grand silence de l'espace. Une voix qui semblait venir de très loin, et elle demanda : « Êtes-vous prêts, messieurs ?» Georges cria : « Oui !» Alors la même voix ordonna : « Feu !» Il n'écouta rien de plus. Il ne s'aperçut de rien. Il ne se rendit compte de rien. Il sentit seulement qu'il levait le bras en appuyant de toute sa force sur la gâchette. Et il n'entendit rien. Mais il vit aussitôt un peu de fumée au bout du canon de son pistolet. Et comme l'homme en face de lui demeurait toujours debout, dans la même posture également, il aperçut aussi un autre petit nuage blanc qui s'envolait au-dessus de la tête de son adversaire. Ils avaient tiré tous les deux. C'était fini. Ses témoins et le médecin le touchaient, le palpaient, déboutonnaient ses vêtements en demandant avec anxiété : « Vous n'êtes pas blessé ?» Il répondit au hasard : « Non, je ne crois pas. » Langremont, d'ailleurs, demeurait aussi intact que son ennemi, et Jacques Rival murmura d'un ton mécontent : « Avec ce sacré pistolet, c'est toujours comme ça, on se rate ou on se tue. Quel sale instrument !» Duroy ne bougeait point, paralysé de surprise et de joie. C'était fini. Il fallut lui enlever son arme qu'il tenait toujours serrée dans sa main. Il lui semblait maintenant qu'il se serait battu contre l'univers entier. C'était fini. Quel bonheur! Il se sentait brave tout à coup, à provoquer n'importe qui. Tous les témoins causèrent quelques minutes, prenant rendez-vous dans le jour pour la rédaction du procès-verbal. Puis on remonta dans la voiture, et le cocher qui rayait sur son siège repartit en faisant claquer son fouet. Ils déjeunèrent tous les 4 sur le boulevard, en causant de l'événement. Duroy disait ses impressions. « Ça ne m'a rien fait, absolument rien. Vous avez dû le voir, du reste. » Rival répondit : « Oui, vous vous êtes bien tenu. » Quand le procès-verbal fut rédigé, on le présenta à Duroy, qui devait l'insérer dans les Échos. Il s'étonna de voir qu'il avait échangé 2 balles avec M. Louis Langremont, et, un peu inquiet,
Il interrogea Rival. « Mais nous n'avons tiré qu'une balle. » L'autre sourit. « Oui, une balle chacun, ça fait 2 balles. » Et Duroy, trouvant l'explication satisfaisante, n'insista pas. Le père Walter l'embrassa. « Bravo, bravo! Vous avez défendu le drapeau de la vie française. Bravo !» Georges se montra le soir, dans les principaux grands journaux et dans les principaux grands cafés du boulevard. Il rencontra 2 fois son adversaire, qui se montrait également. Ils ne se saluèrent pas. Si l'un d'eux avait été blessé, ils se seraient serré les mains. Chacun jurait d'ailleurs avec conviction avoir entendu siffler la balle de l'autre. Le lendemain, vers 11 heures du matin, Duroy reçut un petit bleu. « Mon Dieu, que j'ai eu peur! Viens donc tantôt rue de Constantinople, que je t'embrasse, mon amour. Comme tu es brave, je t'adore. » Clos. Il alla au rendez-vous et elle s'élança dans ses bras, le couvrant de baisers. « Oh, mon chéri, si tu savais mon émotion quand j'ai lu les journaux ce matin. Oh, raconte-moi, dis-moi tout, je veux savoir. » Elle dut raconter les détails avec minutie. Elle demandait « Comme tu as dû avoir une mauvaise nuit avant le duel. » « Mais non, j'ai bien dormi. »« Moi, je n'aurais pas fermé l'œil. Et sur le terrain, dis-moi comment ça s'est passé. » Elle fit un récit dramatique. Lorsque nous fûmes en face l'un de l'autre, à 20 pas, 4 fois seulement la longueur de cette chambre, Jacques, après avoir demandé si nous étions prêts, commanda « Feu ». J'ai élevé mon bras immédiatement, bien en ligne, mais j'ai eu le tort de vouloir viser la tête. J'avais une arme fort dure, et je suis accoutumé à des pistolets bien doux, de sorte que la résistance de la gâchette a relevé le coup. N'importe, ça n'a pas dû passer loin. Lui aussi, il tire bien, le gredin. Sa balle m'a effleuré la tempe. J'en ai senti le vent. Elle était assise sur ses genoux et le tenait dans ses bras comme pour prendre part à son danger. Elle balbutiait « Oh, mon pauvre chéri, mon pauvre chéri !» Puis, quand il eut fini de compter, elle lui dit « Tu ne sais pas, je ne peux plus me passer de toi. Il faut que je te voie. Et avec mon mari à Paris, ce n'est pas commode. Souvent, j'aurai 1 heure le matin, avant que tu sois levé. Je pourrais aller t'embrasser, mais je ne veux pas rentrer dans ton affreuse maison. Comment faire ?» Il eut brusquement une inspiration et demanda « Combien payes-tu ici ?»« 100 francs par mois. Eh bien, je prends l'appartement à mon compte et je vais l'habiter tout à fait. Le mien n'est plus suffisant dans ma nouvelle position. » Elle réfléchit quelques instants, puis répondit « Non, je ne veux pas. » Et s'étonna. « Pourquoi ça ? » « Parce que… Ce n'est pas une raison. Ce logement me convient très bien. J'y suis, j'y reste. » Il se mit à rire. D'ailleurs, il est à mon nom. Mais elle refusait toujours. « Non, non, je ne veux pas. »« Pourquoi ça, enfin ?» Alors elle chuchota tout bas, tendrement. « Parce que tu y amènerais des femmes, et je ne veux pas. » Il s'indigna. « Jamais de la vie, par exemple. Je te le promets. »« Non, tu en amènerais tout de même. Je te le jure. »« Bien vrai ? » ?»« Bien vrai. Parole d'honneur. C'est notre maison, ça. Rien qu'à nous. » Elle l'étreignit dans un élan d'amour. « Alors je veux bien, mon chéri. Mais tu sais, si tu me trompes une fois, rien qu'une fois, ce sera fini entre nous. Fini pour toujours. » Il jura encore avec des protestations, et il fut convenu qu'il s'installerait le jour même, afin qu'elle pût le voir quand elle passerait devant la porte. Puis elle lui dit « En tout cas, viens dîner dimanche. Mon mari te trouve charmant. » Il fut flatté. « Ah, vraiment ? » ?»« Oui, tu as fait sa conquête. Et puis écoute, tu m'as dit que tu avais été élevé dans un château à la campagne, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, pourquoi ? » ?»« Alors, tu dois connaître un peu la culture. » »« Oui. » »« Eh bien, parle-lui de jardinage et de récolte.
Il aime beaucoup ça. Bon, je n'oublierai pas. Elle le quitta après l'avoir indéfiniment embrassé, ce duel ayant exaspéré sa tendresse. Et Duroy pensait, en se rendant au journal, « Quel drôle d'être ça fait! Quelle tête d'oiseau! Sait-on ce qu'elle veut et ce qu'elle aime? Et quel drôle de ménage! Quel fantaisiste a bien pu préparer l'accouplement de ce vieux et de cet écervelé! Quel raisonnement a décidé cet inspecteur à épouser cette étudiante? Mystère! Qui sait? L'amour, peut-être? Puis il conclut, « Enfin, c'est une bien gentille maîtresse. Je serais rudement bête de la lâcher. » Chapitre 8. Son duel avait fait passer Duroy au nombre des chroniqueurs de tête de la vie française. Mais comme il éprouvait une peine infinie à découvrir des idées, il prit la spécialité des déclamations sur la décadence des mœurs, sur l'abaissement des caractères, l'affaissement du patriotisme et l'anémie de l'honneur français. Il avait trouvé le mot « anémie » dont il était fier. Et quand Madame de Marelle, pleine de cet esprit gouailleur, sceptique et gobeur qu'on appelle l'esprit de Paris, se moquait de ses tirades, qu'elle crevait d'une épigramme, il répondait en souriant « Bah, ça me fait une bonne réputation pour plus tard. » Il habitait maintenant rue de Constantinople, où il avait transporté sa malle, sa brosse, son rasoir et son savon, ce qui constituait son déménagement. 2 ou 3 fois par semaine, la jeune femme arrivait avant qu'il fût levé, se déshabillait en 1 minute et se glissait dans le lit toute frissonnante du froid du dehors. Duroy, par contre, dînait tous les jeudis dans le ménage et faisait la cour au mari en lui parlant agriculture, et comme il aimait lui-même les choses de la terre, ils s'intéressaient parfois tellement tous deux à leur causerie qu'ils oubliaient tout à fait leur femme sommeillant sur le canapé. Laurine aussi s'endormait, tantôt sur les genoux de son père, tantôt sur les genoux de Bel-Ami. Et quand le journaliste était parti, M. de Marelle ne manquait point de déclarer, avec ce ton doctrinaire dont il disait les moindres choses, « Ce garçon est vraiment fort agréable. Il a l'esprit très cultivé. » Février touchait à sa fin. On commençait à sentir la violette dans les rues en passant le matin auprès des voitures, traînées par les marchandes de fleurs. Duroy vivait sans un nuage dans son ciel. Or, une nuit, comme il rentrait, il trouva une lettre glissée sous sa porte. Il regarda le timbre et il vit « Cannes ». L'ayant ouverte, il lut « Cannes, Villa Jolie. Cher monsieur et ami, vous m'avez dit, n'est-ce pas, que je pouvais compter sur vous en tout. Eh bien, j'ai à vous demander un cruel service. C'est de venir m'assister, de ne pas me laisser seul au dernier moment de Charles, qui va mourir. Il ne passera peut-être pas la semaine, bien qu'il se lève encore, mais le médecin m'a prévenu. Je n'ai plus la force ni le courage de voir cette agonie jour et nuit, et je songe avec terreur au dernier moment qui approche. Je ne puis demander une pareille chose qu'à vous, car mon mari n'a plus de famille. Vous étiez son camarade, il vous a ouvert la porte du journal. Venez, je vous en supplie, je n'ai personne à appeler. Croyez-moi votre camarade toute dévouée, Madeleine Forestier. » Un singulier sentiment entra comme un souffle d'air au cœur de Georges, un sentiment de délivrance, d'espace qui s'ouvrait devant lui, et il murmura « Certes, j'irai. Ce pauvre Charles, ce que c'est que de nous, tout de même. » Le patron, à qui il communiqua la lettre de la jeune femme,
donna en grognant son autorisation. Il répétait « Mais revenez vite, vous nous êtes indispensables !» Georges Duroy partit pour Cannes le lendemain par le rapide de 7 heures, après avoir prévenu le ménage de Marelle par un télégramme. Il arriva le jour suivant, vers 4 heures du soir. Un commissionnaire le guida vers la Villa Jolie, bâtie à mi-côte, dans cette forêt de sapins peuplée de maisons blanches qui va du Canet au golfe Juan. La maison était petite, basse, de style italien, au bord de la route qui monte en zigzag à travers les arbres, montrant à chaque détour d'admirables points de vue. Le domestique ouvrit la porte et s'écria « Oh, monsieur, madame vous attend avec bien de l'impatience. » Duroy demanda « Comment va votre maître ?»« Oh, pas bien, monsieur. Il n'en a pas pour longtemps. » Le salon où le jeune homme entra était tendu de perses roses à dessins bleus. La fenêtre, large et haute, donnait sur la ville et sur la mer. Duroy murmurait « Bigre, c'est chic ici, comme maison de campagne. Où diable prennent-ils tout cet argent-là » Un bruit de robe le fit se retourner. Madame Forestier lui tendait les 2 mains. « Comme vous êtes gentil, comme c'est gentil d'être venu !» Et brusquement, elle l'embrassa. Puis, ils se regardèrent. Elle était un peu pâlie, un peu maigrie, mais toujours fraîche, et peut-être plus jolie encore, avec son air plus délicat. Elle murmura « Il est terrible, voyez-vous, il se s'est perdu, et il me tyrannise atrocement. Je lui ai annoncé votre arrivée, mais où est votre mal ?» Duroy répondit « Je l'ai laissé au chemin de fer, ne sachant pas dans quel hôtel vous me conseilleriez de descendre pour être près de vous. » Elle hésita, puis reprit « Vous descendrez ici, dans la villa. Votre chambre est prête, du reste. Il peut mourir d'un moment à l'autre, et si cela arrivait la nuit, je serais seul. J'enverrai chercher votre bagage. » Il s'inclina « Comme vous voudrez. Maintenant, montons, dit-elle. Il la suivit. Elle ouvrit une porte au premier étage, et Duroy aperçut, auprès d'une fenêtre, assis dans un fauteuil et enroulé dans des couvertures, livide sous la clarté rouge du soleil couchant, une espèce de cadavre qui le regardait. Il le reconnaissait à peine. Il devina plutôt que c'était son ami. On sentait dans cette chambre la fièvre, la tisane, l'éther, le goudron, cette odeur innommable et lourde des appartements où respire un poitrinaire. Forestier souleva sa main d'un geste pénible et lent. « Te voilà, dit-il. Tu viens me voir mourir. Je te remercie. » Duroy affecta de rire. « Te voir mourir, ce ne serait pas un spectacle amusant, et je ne choisirais point cette occasion-là pour visiter Cannes. Je viens te dire bonjour et me reposer un peu. » L'autre murmura « Assieds-toi », et il baissa la tête, comme enfoncé en des méditations désespérées. Il respirait d'une façon rapide, essoufflée, et parfois poussait une sorte de gémissement, comme s'il eût voulu rappeler aux autres combien il était malade. Voyant qu'il ne parlerait point, sa femme vint s'appuyer à la fenêtre, et elle dit, en montrant l'horizon d'un coup de tête, « Regardez cela, est-ce beau ?» En face d'eux, la côte, semée de villas, descendait jusqu'à la ville qui était couchée le long du rivage en demi-cercle, avec sa tête à droite vers la jetée, que dominait la vieille cité surmontée d'un vieux beffroi, et ses pieds à gauche, à la pointe de la Croisette, en face des îles de l'Érins. Elles avaient l'air, ces îles, de 2 taches vertes dans l'eau toute bleue. On eût dit qu'elles flottaient comme 2 feuilles immenses, tant elles semblaient plates de là-haut. Et tout au loin, fermant l'horizon de l'autre côté du golfe, au-dessus de la jetée et du beffroi, une longue suite de montagnes bleuâtres dessinait sur un ciel éclatant une ligne bizarre et charmante de sommets, tantôt arrondis, tantôt crochus, tantôt pointus, et qui finissait par un grand mont en pyramide
plongeant son pied dans la pleine mer. Madame Forestier l'indiqua, c'est l'Estérel. L'espace derrière les cimes sombres était rouge, d'un rouge sanglant et doré que l'œil ne pouvait soutenir. Duroy subissait malgré lui la majesté de cette fin du jour. Il murmura, ne trouvant point d'autres termes assez imagés pour exprimer son admiration. « Ah oui, c'était patent ça !» Forestier releva la tête vers sa femme et demanda « Donne-moi un peu d'air !» Elle répondit « Prends garde, il est tard. Le soleil se couche, tu vas encore attraper froid, et tu sais que ça ne te vaut rien dans ton état de santé. » Il fit de la main droite un geste fébrile et faible qui aurait voulu être un coup de poing, et il murmura avec une grimace de colère, une grimace de mourant qui montrait la minceur des lèvres, la maigreur des joues et la saillie de tous les os. « Je te dis que j'étouffe. Qu'est-ce que ça te fait que je meure un jour plus tôt ou un jour plus tard, puisque je suis foutu ?» Elle ouvrit toute grande la fenêtre. Le souffle qui entra les surprit tous les trois comme une caresse. C'était une brise molle, tiède, paisible, une brise de printemps, nourrie déjà par les parfums des arbustes et des fleurs capiteuses qui poussent sur cette côte. On y distinguait un goût puissant de résine et l'âcre saveur des eucalyptus. Forestier la buvait d'une haleine courte et fiévreuse. Il crispa les ongles de ses mains sur les bras de son fauteuil et dit d'une voix basse, sifflante, rageuse, « Ferme la fenêtre, cela me fait mal. J'aimerais mieux crever dans une cave. » Et sa femme ferma la fenêtre, lentement, puis elle regarda au loin, le front contre la vitre. Duroy, mal à l'aise, aurait voulu causer avec le malade, le rassurer, mais il n'imaginait rien de propre à le réconforter. Il balbutia « Alors, ça ne va pas mieux depuis que tu es ici ?» L'autre haussa les épaules avec une impatience accablée. « Tu le vois bien. » Et il baissa de nouveau la tête. Duroy reprit « Sacristi, il fait rudement bon ici, comparativement à Paris. Là-bas, on est encore en plein hiver. Il neige, il grêle, il pleut, et il fait sombre à allumer les lampes dès 3 heures de l'après-midi. » Forestier demanda « Rien de nouveau au journal ?»« Rien de nouveau. On a pris pour te remplacer le petit Lacrin qui sort du Voltaire. Mais il n'est pas mûr. Il est temps que tu reviennes. » Le malade balbutia « Moi, j'irai faire de la chronique. À 6 pieds sous terre, maintenant. » L'idée fixe revenait comme un coup de cloche à propos de tout, repassait sans cesse dans chaque pensée, dans chaque phrase. Il y eut un long silence, un silence douloureux et profond. L'ardeur du couchant se calmait lentement, et les montagnes devenaient noires sur le ciel rouge qui s'assombrissait. Une ombre colorée, un commencement de nuit qui gardait des lueurs de brasier mourant, entrait dans la chambre, semblait teindre les meubles, les murs, les tentures, les coins, avec des tons mêlés d'encre et de pourpre. La glace de la cheminée, reflétant l'horizon, avait l'air d'une plaque de sang. Madame Forestier ne remuait point, toujours debout, le dos à l'appartement, le visage contre le carreau. Et Forestier se mit à parler, d'une voix saccadée, essoufflée, déchirante à entendre. « Combien est-ce que j'en verrai encore de couchers de soleil? 8, 10, 15 ou 20, peut-être 30, pas plus. Vous avez du temps, vous autres. Moi, c'est fini. Et ça continuera. Après moi, comme si j'étais là. » Il demeura muet quelques minutes, puis reprit. « Tout ce que je vois me rappelle que je ne le verrai plus dans quelques jours. C'est horrible. Je ne verrai plus rien, rien de ce qui existe. Les plus petits objets qu'on manie, les verres, les assiettes, les lits où l'on se repose, si bien les voitures. C'est bon de se promener en voiture, le soir, comme j'aimais tout ça. »
Il faisait avec les doigts de chaque main un mouvement nerveux et léger, comme s'il eût joué du piano sur les 2 bras de son siège. Et chacun de ces silences était plus pénible que ses paroles, tant on sentait qu'il devait penser à d'épouvantables choses. Et du roi, tout à coup, se rappela ce que lui disait Norbert de Varenne quelques semaines auparavant. « Moi, maintenant, je vois la mort de si près que j'ai souvent envie d'étendre le bras pour la repousser. Je la découvre partout. Les petites bêtes écrasées sur les routes, les feuilles qui tombent, le poil blanc aperçu dans la barbe d'un ami, me ravagent le cœur et me crient « La voilà !» Il n'avait point compris, ce jour-là. Maintenant, il comprenait en regardant Forestier, et une angoisse inconnue, atroce, entrait en lui, comme s'il eût senti, tout près, sur ce fauteuil où haletait cet homme, la hideuse mort à portée de sa main. Il avait envie de se lever, de s'en aller, de se sauver, de retourner à Paris tout de suite. Oh, s'il avait su, il ne serait pas venu. La nuit, maintenant, s'était répandue dans la chambre, comme un deuil hâtif qui serait tombé sur ce moribond. Seule la fenêtre restait visible encore, dessinant dans son carré plus clair la silhouette immobile de la jeune femme. Et Forestier demanda avec irritation « Eh bien, on n'apporte pas la lampe, aujourd'hui? Voilà ce qu'on appelle soigner un malade !» L'ombre du corps, qui se découpait sur les carreaux, disparut, et on entendit tinter un timbre électrique dans la maison sonore. Un domestique entra bientôt, qui posa une lampe sur la cheminée. Madame Forestier dit à son mari « Veux-tu te coucher ou descendras-tu pour dîner ?» Il murmura « Je descendrai », et l'attente du repas les fit demeurer encore près d'une heure immobiles, tous les trois, prononçant seulement parfois un mot quelconque, inutile, banal, comme s'il y eût du danger, un danger mystérieux, à laisser durer trop longtemps ce silence, à laisser se figer l'air muet de cette chambre où rôdait la mort. Enfin le dîner fut annoncé. Il sembla long à Duroy, interminable. Il ne parlait pas, il mangeait sans bruit, puis émiettait du pain du bout des doigts. Et le domestique faisait le service, marchait, allait et venait, sans qu'on entendît ses pieds, car le bruit des semelles irritant Charles, l'homme était chaussé de savates. Seul le tic-tac d'une horloge de bois troublait le calme des murs de son mouvement mécanique et régulier. Dès qu'on eut fini de manger, Duroy, sous prétexte de fatigue, se retira dans sa chambre et, accoudé à sa fenêtre, il regardait la pleine lune au milieu du ciel, comme un globe de lampe énorme, jeter sur les murs blancs des villas sa clarté sèche et voilée, et semer sur la mer une sorte d'écaille de lumière, mouvante et douce. Et il cherchait une raison pour s'en aller bien vite, inventant des ruses, des télégrammes qu'il allait recevoir, un appel de M. Walter. Mais ces résolutions de fuite lui parurent plus difficiles à réaliser en s'éveillant le lendemain. Madame Forestier ne se laisserait point prendre à ses adresses, et il perdrait par sa couardise tout le bénéfice de son dévouement. Il se dit « Bah, c'est embêtant, eh bien tant pis, il y a des passes désagréables dans la vie, et puis ça ne sera peut-être pas long. » Il faisait un temps bleu, de ce bleu du midi qui vous emplit le cœur de joie. Et Duroy descendit jusqu'à la mer, trouvant qu'il serait assez tôt de voir Forestier dans la journée. Quand il rentra pour déjeuner, le domestique lui dit « Monsieur a déjà demandé monsieur 2 ou 3 fois. Si monsieur veut monter chez monsieur… » Il monta. Forestier semblait dormir dans un fauteuil. Sa femme lisait, allongée sur le canapé. Le malade releva la tête,
Duroy demanda. « Eh bien, comment vas-tu? Tu m'as l'air gaillard ce matin. » L'autre murmura. « Oui, ça va mieux. J'ai repris des forces. Déjeune bien vite avec Madeleine, parce que nous allons faire un tour en voiture. » La jeune femme, dès qu'elle fut seule avec Duroy, lui dit « Voilà, aujourd'hui, il se croit sauvé. Il fait des projets depuis le matin. Nous allons tout à l'heure au Golfe Juan acheter des faïences pour notre appartement de Paris. Il veut sortir à toute force, mais j'ai horriblement peur d'un accident. Il ne pourra pas supporter les secousses de la route. » Quand le landau fut arrivé, Forestier descendit l'escalier pas à pas, soutenu par son domestique. Mais dès qu'il aperçut la voiture, il voulut qu'on la découvrît. Sa femme résistait. « Tu vas prendre froid, c'est de la folie. » Il s'obstina. « Non, je vais beaucoup mieux, je le sens bien. » On passa d'abord dans ces chemins ombreux qui vont toujours entre deux jardins et qui font de Cannes une sorte de parc anglais, puis on gagna la route d'Antibes, le long de la mer. Forestier expliquait le pays. Il avait indiqué d'abord la villa du comte de Paris. Il en nommait d'autres. Il était gai, d'une gaieté voulue, factice et débile, de condamné. Il levait le doigt, n'ayant point la force de tendre le bras. « Tiens, voici l'île Sainte-Marguerite et le château dont Bazaine s'est évadé. Nous en a-t-on donné à garder avec cette affaire-là. » Puis, il eut des souvenirs de régiment. Il nomma des officiers qui leur rappelaient des histoires. Mais tout à coup, la route ayant tourné, on découvrit le golfe Juan tout entier, avec son village blanc dans le fond et la pointe d'Antibes à l'autre bout. Et Forestier, saisi soudain d'une joie enfantine, balbutia « Ah, l'escadre, tu vas voir l'escadre !» Au milieu de la vaste baie, on apercevait, en effet, une demi-douzaine de gros navires qui ressemblaient à des rochers couverts de ramures. Ils étaient bizarres, difformes, énormes, avec des excroissances, des tours, des éperons s'enfonçant dans l'eau comme pour aller prendre racine sous la mer. On ne comprenait pas que cela pût se déplacer, remuer, tant il semblait lourd et attaché au fond. Une batterie flottante, ronde, haute, en forme d'observatoire, ressemblait à ces phares qu'on bâtit sur des écueils. Et un grand trois-mâts passait auprès d'eux pour gagner le large, toutes ses voiles déployées, blanches et joyeuses. Il était gracieux et joli, auprès des monstres de guerre, des monstres de fer, des vilains monstres accroupis sur l'eau. Forestier s'efforçait de les reconnaître. Il nommait le Colbert, le Suffren, l'amiral Dupéré, le Redoutable, la Dévastation, puis il reprenait « Non, je me trompe, c'est celui-là la Dévastation ». Ils arrivèrent devant une sorte de grand pavillon où on lisait « Faïence d'art du golfe Juan ». Et la voiture ayant tourné autour d'un gazon, s'arrêta devant la porte. Forestier voulut acheter 2 vases pour les poser sur sa bibliothèque. Comme il ne pouvait guère descendre de voiture, on lui apportait les modèles l'un après l'autre. Il fut longtemps à choisir, consultant sa femme et Duroy. « Tu sais, c'est pour le meuble au fond de mon cabinet. De mon fauteuil, j'ai cela sous les yeux tout le temps. Je tiens à une forme ancienne, à une forme grecque. » Il examinait les échantillons, s'en faisait apporter d'autres, reprenait les premiers. Enfin, il se décida, et ayant payé, il exigea que l'expédition fût faite tout de suite. « Je retourne à Paris dans quelques jours, » disait-il. Ils revinrent, mais le long du golfe, un courant d'air froid les frappa soudain, glissé dans le pli d'un vallon, et le malade se mit à tousser. Ce ne fut rien d'abord, une petite crise, mais elle grandit, devint une quinte ininterrompue, puis une sorte de hoquet, un râle. Forestier suffoquait, et chaque fois qu'il voulait respirer, la toux lui déchirait la gorge, sortie du fond de sa poitrine. Rien ne le calmait, rien ne l'apaisait. Il fallut le porter du landau dans sa chambre, et Duroy, qui lui tenait les jambes, sentait les secousses de ses pieds à chaque convulsion de ses poumons.
La chaleur du lit n'arrêta point l'accès qui dura jusqu'à minuit. Puis les narcotiques, enfin, engourdirent les spasmes mortels de la toux, et le malade demeura jusqu'au jour, assis dans son lit, les yeux ouverts. Les premières paroles qu'il prononça furent pour demander le barbier, car il tenait à être rasé chaque matin. Il se leva pour cette opération de toilette, mais il fallut le recoucher aussitôt, et il se mit à respirer d'une façon si courte, si dure, si pénible, que madame Forestier, épouvantée, fit réveiller Duroy, qui venait de se coucher, pour le prier d'aller chercher le médecin. Il ramena presque immédiatement le docteur Gaveau, qui prescrivit un breuvage et donna quelques conseils, mais comme le journaliste le reconduisait pour lui demander son avis, « C'est l'agonie, dit-il. Il sera mort demain matin. Prévenez cette pauvre jeune femme et envoyez chercher un prêtre. Moi, je n'ai plus rien à faire. Je me tiens cependant entièrement à votre disposition. » Duroy fit appeler madame Forestier. « Il va mourir. Le docteur conseille d'envoyer chercher un prêtre. Que voulez-vous faire ?» Elle hésita longtemps, puis, d'une voix lente, ayant tout calculé, « Oui, ça vaut mieux. Sous bien des rapports, je vais le préparer, lui dire que le curé désire le voir. Je ne sais quoi, enfin. Vous seriez bien gentil, vous, d'aller m'en chercher un curé et de le choisir. Prenez-en un qui ne nous fasse pas trop de simagrées. Tâchez qu'il se contente de la confession et nous tienne quitte du reste. » Le jeune homme ramena un vieil ecclésiastique complaisant qui se prêtait à la situation. Dès qu'il fut entré chez l'agonisant, madame Forestier sortit et s'assit avec Duroy dans la pièce voisine. « Ça l'a bouleversé, dit-elle. Quand j'ai parlé d'un prêtre, sa figure a pris une expression épouvantable, comme s'il avait senti un souffle. Vous savez, il a compris que c'était fini, enfin, et qu'il fallait compter les heures. » Elle était fort pâle. Elle reprit. Je n'oublierai jamais l'expression de son visage. Certes, il a vu la mort à ce moment-là. Il l'a vue. Ils entendaient le prêtre, qui parlait un peu haut, étant un peu sourd, et qui disait « mais non, vous n'êtes pas si bas que ça. Vous êtes malade, mais nullement en danger. La preuve, c'est que je viens en ami, en voisin. » Ils ne distinguèrent pas ce que répondit Forestier. Le vieillard reprit « Non, je ne vous ferai pas communier. Nous causerons de ça quand vous irez bien. Si vous voulez profiter de ma visite, pour vous confesser, par exemple, je ne demande pas mieux. Je suis un pasteur, moi. Je saisis toutes les occasions pour amener mes brebis. » Un long silence suivit. Forestier devait parler de sa voix haletante et sans timbre. Puis, tout d'un coup, le prêtre prononça, d'un ton différent, d'un ton d'officiant à l'autel, « La miséricorde de Dieu est infinie. Récitez le Confiteor, mon enfant. Vous l'avez peut-être oublié, je vais vous aider. Répétez avec moi. Confiteor Deo omnipotenti, Beatae Mariae semper Virginie. » Il s'arrêtait de temps en temps pour permettre au moribond de le rattraper, puis il dit « Maintenant, confessez-vous. » La jeune femme et Duroy ne remuaient plus, saisis par un trouble singulier, émus d'une attente anxieuse. Le malade avait murmuré quelque chose. Le prêtre répéta « Vous avez eu des complaisances coupables. De quelle nature, mon enfant ?» La jeune femme se leva et dit simplement « Descendons un peu au jardin. Il ne faut pas écouter ses secrets. » Et ils allèrent s'asseoir sur un banc, devant la porte, au-dessus d'un rosier fleuri, et derrière une corbeille d'œillets qui répandait dans l'air son parfum puissant et doux. Duroy, après quelques minutes de silence, demanda « Est-ce que vous tarderez beaucoup à rentrer à Paris ?» Elle répondit « Oh, non. Dès que tout sera fini,
Je reviendrai. Dans une dizaine de jours? Oui, au plus. Il reprit. Il n'a donc aucun parent? Aucun, sauf des cousins. Son père et sa mère sont morts comme il était tout jeune. Ils regardaient tous deux un papillon, cueillant sa vie sur les œillets, allant de l'un à l'autre, avec une rapide palpitation des ailes qui continuait à battre lentement quand il s'était posé sur la fleur. Et ils restèrent longtemps silencieux. Le domestique vint les prévenir que monsieur le curé avait fini, et ils remontèrent ensemble. Forestier semblait avoir encore maigri depuis la veille. Le prêtre lui tenait la main. « Au revoir, mon enfant. Je reviendrai demain matin. » Et il s'en alla. Dès qu'il fut sorti, le moribond, qui haletait, essaya de soulever ses deux mains vers sa femme, et il bégaya. « Sauve-moi, sauve-moi, ma chérie. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Oh, sauve-moi. Dites ce qu'il faut faire. Allez chercher le médecin. Je prendrai ce qu'on voudra. Je ne veux pas, je ne veux pas. » Il pleurait. De grosses larmes coulaient de ses yeux sur ses joues décharnées, et les coins maigres de sa bouche se plissaient comme ceux des petits enfants qui ont du chagrin. Alors, ses mains retombées sur le lit commencèrent un mouvement continu, lent et régulier, comme pour recueillir quelque chose sur les draps. Sa femme, qui se mettait à pleurer aussi, balbutiait. « Mais non, ce n'est rien. C'est une crise. Demain tu iras mieux. Tu t'es fatigué hier avec cette promenade. » L'haleine de Forestier était plus rapide que celle d'un chien qui vient de courir, si pressée qu'on ne la pouvait point compter, et si faible qu'on l'entendait à peine. Il répétait toujours « Je ne veux pas mourir. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Je ne verrai plus rien, jamais. Oh mon Dieu !» Il regardait devant lui quelque chose d'invisible pour les autres et de hideux, dont ses yeux fixes reflétaient l'épouvante. Ses deux mains continuaient ensemble, leurs gestes horribles et fatigants. Soudain, il tressaillit d'un frisson brusque qu'on vit courir d'un bout à l'autre de son corps, et il balbutia « Le cimetière! Moi! Mon Dieu !» Et il ne parla plus. Il restait immobile, hagard et haletant. Le temps passait. Midi sonna l'horloge d'un couvent voisin. Duroy sortit de la chambre pour aller manger un peu. Il revint 1 heure plus tard. Madame Forestier refusa de rien prendre. Le malade n'avait point bougé. Il traînait toujours ses doigts maigres sur le drap comme pour le ramener vers sa face. La jeune femme était assise dans un fauteuil au pied du lit. Duroy en prit un autre à côté d'elle, et ils attendirent en silence. Une garde était venue, envoyée par le médecin. Elle sommeillait près de la fenêtre. Duroy lui-même commençait à s'assoupir quand il eut la sensation que quelque chose survenait. Il ouvrit les yeux juste à temps pour voir Forestier fermer les siens comme 2 lumières qui s'éteignent. Un petit hoquet agita la gorge du mourant, et 2 filets de sang apparurent au coin de sa bouche, puis coulèrent sur sa chemise. Ses mains cessèrent leur hideuse promenade, et il avait fini de respirer. Sa femme comprit, et, poussant une sorte de cri, elle s'abattit sur les genoux en sanglotant dans le drap. Georges, surpris et effaré, fit machinalement le signe de la croix. La garde, s'étant réveillée, s'approcha du lit. « Ça y est, dit-elle. » Et Duroy, qui reprenait son sang-froid, murmura avec un soupir de délivrance. « Ça a été moins long que je n'aurais cru. » Lorsque fut dissipé le premier étonnement, après les premières larmes versées, on s'occupa de tous les soins et de toutes les démarches que réclame un mort. Duroy courut jusqu'à la nuit. Il avait grand faim en rentrant. Madame Forestier mangea quelque peu, puis
ils s'installèrent tous deux dans la chambre funèbre pour veiller le corps. 2 bougies brûlaient sur la table de nuit, à côté d'une assiette où trempait une branche de mimosa dans un peu d'eau, car on n'avait point trouvé le rameau de buis nécessaire. Ils étaient seuls, le jeune homme et la jeune femme, auprès de lui, qui n'était plus. Ils demeuraient sans parler, pensant et le regardant. Mais Georges, que l'ombre inquiétait auprès de ce cadavre, le contemplait obstinément, son œil et son esprit attirés, fascinés par ce visage décharné que la lumière vacillante faisait paraître encore plus creux, restaient fixés sur lui. C'était là son ami Charles Forestier, qui lui parlait hier encore. Quelle chose étrange et épouvantable que cette fin complète d'un être. Oh, il se les rappelait maintenant, les paroles de Norbert de Varenne, hanté par la peur de la mort. Jamais un être ne revient. Il en naîtrait des millions et des milliards, à peu près pareils, avec des yeux, un nez, une bouche, un crâne, et dedans une pensée, sans que jamais celui-là reparût, qui était couché dans ce lit. Pendant quelques années, il avait vécu, mangé, ri, aimé, espéré, comme tout le monde. Et c'était fini pour lui, fini pour toujours. Une vie, quelques jours, et puis plus rien. On naît, on grandit, on est heureux, on attend, puis on meurt. Adieu, homme ou femme, tu ne reviendras point sur terre. Et pourtant, chacun porte en soi le désir fiévreux et irréalisable de l'éternité. Chacun est une sorte d'univers dans l'univers, et chacun s'anéantit bientôt complètement dans le fumier des germes nouveaux. Les plantes, les bêtes, les hommes, les étoiles, les mondes, tout s'anime, puis meurt pour se transformer. Et jamais un être ne revient, insecte, homme ou planète. Une terreur confuse, immense, écrasante, pesait sur l'âme de Duroy. La terreur de ce néant illimité, inévitable, détruisant indéfiniment toutes les existences si rapides et si misérables. Il courbait déjà le front sous la menace. Il pensait aux mouches qui vivent quelques heures, aux bêtes qui vivent quelques jours, aux hommes qui vivent quelques ans, aux terres qui vivent quelques siècles. Quelle différence donc entre les uns et les autres! Quelques aurores de plus, voilà tout. Il détourna les yeux pour ne plus regarder le cadavre. Madame Forestier, la tête baissée, semblait songer aussi à des choses douloureuses. Ses cheveux blonds étaient si jolis sur sa figure triste qu'une sensation douce, comme le toucher d'une espérance, passa dans le cœur du jeune homme. Pourquoi se désoler quand il avait encore tant d'années devant lui? Et il se mit à la contempler. Elle ne le voyait point, perdu dans sa méditation, et se disait « Voilà pourtant la seule bonne chose de la vie, l'amour. Tenir dans ses bras une femme aimée, là est la limite du bonheur humain. » Quelle chance il avait eue, ce mort, de rencontrer cette compagne intelligente et charmante. Comment s'était-il connu? Comment avait-elle consenti, elle, à épouser ce garçon médiocre et pauvre? Comment avait-elle fini par en faire quelqu'un? Alors, il songea à tous les mystères cachés dans les existences. Il se rappela ce qu'on chuchotait du comte de Vaudrec, qu'il avait doté et marié, disait-on. Qu'allait-elle faire maintenant? Qui épouserait-elle? Un député, comme le pensait madame de Marelle, ou quelque gaillard d'avenir,
un forestier supérieur? Avait-elle des projets, des plans, des idées arrêtées? Comme il eût désiré savoir cela. Mais pourquoi ce souci de ce qu'elle ferait? Il se le demanda et s'aperçut que son inquiétude venait d'une de ces arrière-pensées confuses, secrètes, qu'on se cache à soi-même et qu'on ne découvre qu'en allant fouiller tout au fond de soi. Oui, pourquoi n'essayerait-il pas lui-même cette conquête? Comme il serait fort avec elle, et redoutable, comme il pourrait aller vite et loin, et sûrement. Et pourquoi ne réussirait-il pas? Il sentait bien qu'il lui plaisait, qu'elle avait pour lui plus que de la sympathie, une de ces affections qui naissent entre deux natures semblables et qui tiennent autant d'une séduction réciproque que d'une sorte de complicité muette. Elle le savait intelligent, résolu, tenace. Elle pouvait avoir confiance en lui. Ne l'avait-elle pas fait venir en cette circonstance si grave? Et pourquoi l'avait-elle appelé? Ne devait-il pas voir là une sorte de choix, une sorte d'aveu, une sorte de désignation? Si elle avait pensé à lui juste à ce moment où elle allait devenir veuve, c'est que, peut-être, elle avait songé à celui qui deviendrait, de nouveau, son compagnon, son allié, et une envie impatiente le saisit de savoir, de l'interroger, de connaître ses intentions. Il devait repartir le surlendemain, ne pouvant demeurer seul avec cette jeune femme dans cette maison. Donc, il fallait se hâter, il fallait, avant de retourner à Paris, surprendre avec adresse, avec délicatesse, ses projets, et ne pas la laisser revenir, céder aux sollicitations d'un autre peut-être, et s'engager sans retour. Le silence de la chambre était profond. On n'entendait que le balancier de la pendule qui battait sur la cheminée son tic-tac métallique et régulier. Il murmura « Vous devez être bien fatigué ?» Elle répondit « Oui, mais je suis surtout accablée. » Le bruit de leur voix les étonna, sonnant étrangement dans cet appartement sinistre, et ils regardèrent soudain le visage du mort comme s'ils se fussent attendus à le voir remuer, à l'entendre leur parler, ainsi qu'il faisait quelques heures plus tôt. Duroy reprit « Oh, c'est un gros coup pour vous, et un changement si complet dans votre vie, un vrai bouleversement du cœur et de l'existence entière. » Elle soupira longuement, sans répondre. Il continua « C'est si triste pour une jeune femme de se trouver seule comme vous allez l'être. » Puis il se tut. Elle ne dit rien. Il balbutia « Dans tous les cas, vous savez le pacte conclu entre nous. Vous pouvez disposer de moi comme vous voudrez. Je vous appartiens. » Elle lui tendit la main en jetant sur lui un de ces regards mélancoliques et doux qui remue en nous jusqu'au moelle des os. « Merci, merci, vous êtes bon, excellent. Si j'osais, et si je pouvais quelque chose pour vous, je dirais aussi, comptez sur moi. » Il avait pris la main offerte et il la gardait, la serrant, avec une envie ardente de la baiser. Il s'y décida enfin, et, l'approchant lentement de sa bouche, il tint longtemps la peau fine, un peu chaude, fiévreuse et parfumée, contre ses lèvres. Puis, quand il sentit que cette caresse d'ami allait devenir trop prolongée, il sut laisser retomber la petite main. Elle s'en revint mollement sur le genou de la jeune femme, qui prononça gravement « Oui, je vais être bien seule, mais je m'efforcerai d'être courageuse. » Il ne savait comment lui laisser comprendre qu'il serait heureux, bien heureux, de l'avoir pour femme à son tour. Certes, il ne pouvait pas le lui dire, à cette heure, en ce lieu, devant ce corps. Cependant, il pouvait, lui semblait-il, trouver une de ces phrases ambiguës, convenables et compliquées,
qui ont des sens cachés sous les mots et qui expriment tout ce qu'on veut par leur réticence calculée. Mais le cadavre le gênait, le cadavre rigide, étendu devant eux, et qu'ils sentaient entre eux. Depuis quelque temps d'ailleurs, ils croyaient saisir dans l'air enfermé de la pièce une odeur suspecte, une haleine pourrie, venue de cette poitrine décomposée, le premier souffle de charogne que les pauvres morts, couchés en leur lit, jettent aux parents qui les veillent. Souffle horrible dont ils emplissent bientôt la boîte creuse de leur cercueil. Duroy demanda « Ne pourrait-on ouvrir un peu la fenêtre? Il me semble que l'air est corrompu. » Elle répondit « Mais oui, je venais aussi de m'en apercevoir. » Il alla vers la fenêtre et l'ouvrit. Toute la fraîcheur parfumée de la nuit entra, troublant la flamme des 2 bougies allumées auprès du lit. La lune répandait, comme l'autre soir, sa lumière abondante et calme sur les murs blancs des villas et sur la grande nappe luisante de la mer. Duroy, respirant à plein poumon, se sentit brusquement assailli d'espérance, comme soulevé par l'approche frémissante du bonheur. Il se retourna. « Venez donc prendre un peu de frais, dit-il. Il fait un temps admirable. » Elle s'en vint tranquillement et s'accouda près de lui. Alors il murmura à voix basse « Écoutez-moi et comprenez bien ce que je veux dire. Ne vous indignez pas surtout de ce que je vous parle d'une pareille chose en un semblable moment, mais je vous quitterai après-demain, et quand vous reviendrez à Paris, il serait peut-être trop tard. Voilà, je ne suis qu'un pauvre diable, sans fortune et dont la position est à faire, vous le savez. Mais j'ai de la volonté, quelque intelligence à ce que je crois, et je suis en route, en bonne route. Avec un homme arrivé, on sait ce qu'on prend. Avec un homme qui commence, on ne sait pas où il ira. Tant pis ou tant mieux. Enfin, je vous ai dit un jour, chez vous, que mon rêve le plus cher aurait été d'épouser une femme comme vous. Je vous répète aujourd'hui ce désir. Ne me répondez pas, laissez-moi continuer. Ce n'est point une demande que je vous adresse. Le lieu et l'instant la rendraient odieuse. Je tiens seulement à ne point vous laisser ignorer que vous pouvez me rendre heureux d'un mot, que vous pouvez faire de moi soit un ami fraternel, soit même un mari à votre gré, que mon cœur et ma personne sont à vous. Je ne veux plus que nous parlions de cela ici. Quand nous nous reverrons à Paris, vous me ferez comprendre ce que vous aurez résolu. Jusque-là, plus un mot, n'est-ce pas? Il avait débité cela sans la regarder, comme s'il eût semé ses paroles dans la nuit devant lui, et elle lui semblait n'avoir point entendu, tant elle était demeurée immobile, regardant aussi devant elle, d'un œil fixe et vague, le grand paysage pâle, éclairé par la lune. Ils demeurèrent longtemps côte à côte, coude à coude, silencieux et méditant. Puis elle murmura « Il fait un peu froid ?» et, s'étant retournée, elle revint vers le lit. Il la suivit. Lorsqu'il s'approcha, il reconnut que vraiment Forestier commençait à sentir, et il éloigna son fauteuil, car il n'aurait pu supporter longtemps cette odeur de pourriture. Il dit « Il faudra le mettre en bière dès le matin. » Elle répondit « Oui, oui, c'est entendu. Le menuisier viendra vers 8 heures. » Et Duroy ayant soupiré « Pauvre garçon !» Elle poussa à son tour un long soupir de résignation navrée. Il le regardait moins souvent, accoutumé déjà à l'idée de cette mort, commençant à consentir mentalement à cette disparition qui, tout à l'heure encore, les révoltait et les indignait, eux qui étaient mortels aussi. Il ne parlait plus, continuant à veiller d'une façon convenable, sans dormir.
Mais vers minuit, Duroy s'assoupit le premier. Quand il se réveilla, il vit que madame Forestier sommeillait également, et, ayant pris une posture plus commode, il ferma de nouveau les yeux en grommelant « Sacristi, on est mieux dans ses draps tout de même !» Un bruit soudain le fit tressauter. La garde entrait. Il faisait grand jour. La jeune femme, sur le fauteuil en face, semblait aussi surprise que lui. Elle était un peu pâle, mais toujours jolie, fraîche, gentille, malgré cette nuit passée sur un siège. Alors, ayant regardé le cadavre, Duroy tressaillit et s'écria « Oh, sa barbe !» Elle avait poussé, cette barbe, en quelques heures, sur cette chair qui se décomposait, comme elle poussait en quelques jours sur la face d'un vivant. Et il demeurait effaré par cette vie qui continuait sur ce mort, comme devant un prodige affreux, devant une menace surnaturelle de résurrection, devant une de ces choses anormales, effrayantes, qui bouleversent et confondent l'intelligence. Ils allèrent ensuite tous les deux se reposer jusqu'à 11 heures, puis ils mirent Charles au cercueil, et ils se sentirent aussitôt allégés, rassérénés. Ils s'assirent en face l'un de l'autre pour déjeuner, avec une envie éveillée de parler de choses consolantes, plus gaies, de rentrer dans la vie, puisqu'ils en avaient fini avec la mort. Par la fenêtre, grande ouverte, la douce chaleur du printemps entrait, apportant le souffle parfumé de la corbeille d'œillets fleurie devant la porte. Madame Forestier proposa à Duroy de faire un tour dans le jardin, et ils se mirent à marcher doucement autour du petit gazon, en respirant avec délice l'air tiède, plein de l'odeur des sapins et des eucalyptus. Et tout à coup, elle lui parla, sans tourner la tête vers lui, comme il avait fait pendant la nuit là-haut. Elle prononçait les mots lentement, d'une voix basse et sérieuse. « Écoutez, mon cher ami, j'ai bien réfléchi déjà à ce que vous m'avez proposé, et je ne veux pas vous laisser partir sans vous répondre un mot. Je ne vous dirai d'ailleurs ni oui, ni non. Nous attendrons, nous verrons, nous nous connaîtrons mieux. Réfléchissez beaucoup de votre côté, n'obéissez pas à un entraînement trop facile. Mais si je vous parle de cela, avant même que ce pauvre Charles soit descendu dans sa tombe, c'est qu'il importe, après ce que vous m'avez dit, que vous sachiez bien qui je suis, afin de ne pas nourrir plus longtemps la pensée que vous m'avez exprimée, si vous n'êtes pas d'un caractère à me comprendre et à me supporter. Comprenez-moi bien, le mariage, pour moi, n'est pas une chaîne, mais une association. J'entends être libre, tout à fait libre de mes actes, de mes démarches, de mes sorties, toujours. Je ne pourrais tolérer ni contrôle, ni jalousie, ni discussion sur ma conduite. Je m'engagerai, bien entendu, à ne jamais compromettre le nom de l'homme que j'aurais épousé, à ne jamais le rendre odieux ou ridicule. Mais il faudrait aussi que cet homme s'engageât à voir en moi une égale, une alliée, et non pas une inférieure, ni une épouse obéissante et soumise. Mes idées, je le sais, ne sont pas celles de tout le monde, mais je n'en changerai point. Voilà. J'ajoute aussi, ne me répondez pas. Ce serait inutile et inconvenant. Nous nous reverrons et nous reparlerons peut-être de tout cela plus tard. Maintenant, allez faire un tour. Moi, je retourne auprès de lui. À ce soir. Il lui baisa longuement la main et s'en alla sans prononcer un mot. Le soir, ils ne se virent qu'à l'heure du dîner, puis ils montèrent à leur chambre, étant tous deux brisés de fatigue. Charles Forestier fut enterré le lendemain, sans aucune pompe, dans le cimetière de Cannes, et Georges Duroy voulut prendre le rapide qui passe à 1h30. Madame Forestier l'avait conduit à la gare.
Ils se promenaient tranquillement sur le quai en attendant l'heure du départ et parlaient de choses différentes. Le train arriva, très court, un vrai rapide, n'ayant que 5 wagons. Le journaliste choisit sa place, puis redescendit pour causer encore quelques instants avec elle, saisi soudain d'une tristesse, d'un chagrin, d'un regret violent de la quitter, comme s'il allait la perdre pour toujours. Un employé criait « Marseille, Lyon, Paris, en voiture !» Duroy monta, puis s'accouda à la portière pour lui dire encore quelques mots. La locomotive siffla et le convoi, doucement, se mit en marche. Le jeune homme, penché hors du wagon, regardait la jeune femme immobile sur le quai et dont le regard le suivait. Et soudain, comme il allait la perdre de vue, il prit avec ses 2 mains un baiser sur sa bouche pour le jeter vers elle. Elle le lui renvoya d'un geste plus discret, hésitant, ébauché seulement. Partie 2, chapitre 1. Georges Duroy avait retrouvé toutes ses habitudes anciennes. Installé maintenant dans le petit rez-de-chaussée de la rue de Constantinople, il vivait sagement, en homme qui prépare une existence nouvelle. Ses relations avec Madame de Marelle avaient même pris une allure conjugale, comme s'il se fût exercé d'avance à l'événement prochain, et sa maîtresse, s'étonnant souvent de la tranquillité réglée de leur union, répétait en riant « Tu es encore plus popote que mon mari !» Ça n'était pas la peine de changer. Madame Forestier n'était pas revenue. Elle s'attardait à Cannes. Il reçut une lettre d'elle, annonçant son retour seulement pour le milieu d'avril, sans un mot d'allusion à leurs adieux. Il attendit. Il était bien résolu maintenant à prendre tous les moyens pour l'épouser, si elle semblait hésiter. Mais il avait confiance en sa fortune, confiance en cette force de séduction qu'il sentait en lui, force vague et irrésistible que subissaient toutes les femmes. Un court billet le prévint que l'heure décisive allait sonner. « Rien, je suis à Paris. Venez me voir. Madeleine Forestier. » Rien de plus. Il l'avait reçue par le courrier de 9 heures. Il entrait chez elle à 3 heures, le même jour. Elle lui tendit les 2 mains, en souriant de son joli sourire aimable, et ils se regardèrent pendant quelques secondes, au fond des yeux. Puis elle murmura « Comme vous avez été bon de venir là-bas, dans ces circonstances terribles !» Il répondit « J'aurais fait tout ce que vous m'auriez ordonné. » Et ils s'assirent. Elle s'informa des nouvelles des Walter, de tous les confrères et du journal. Elle y pensait souvent au journal. « Ça me manque beaucoup, disait-elle, mais beaucoup. J'étais devenue journaliste dans l'âme. Que voulez-vous? J'aime ce métier-là. » Puis elle se tut. Il crut comprendre, il crut trouver dans son sourire, dans le ton de sa voix, dans ses paroles elles-mêmes, une sorte d'invitation. Et bien qu'il se fût promis de ne pas brusquer les choses, il balbutia « Eh bien, pourquoi ne le reprendriez-vous pas, ce métier, sous le nom de Duroy ?» Elle redevint brusquement sérieuse, et posant la main sur son bras, elle murmura « Ne parlons pas encore de ça. » Mais il devina qu'elle acceptait, et, tombant à ses genoux, il se mit à lui baiser passionnément les mains en répétant, en bégayant « Merci, merci, comme je vous aime !» Elle se leva, il fit comme elle, et il s'aperçut qu'elle était fort pâle. Alors il comprit qu'il lui avait plu, depuis longtemps peut-être, et comme ils se trouvaient face à face, il l'étreignit. Puis il l'embrassa sur le front, d'un long baiser tendre et sérieux. Quand elle se fut dégagée,
En glissant sur sa poitrine, elle reprit d'un ton grave. « Écoutez, mon ami, je ne suis encore décidée à rien. Cependant, il se pourrait que ce fût oui. Mais vous allez me promettre le secret absolu jusqu'à ce que je vous en délie. » Il jura et partit, le cœur débordant de joie. Il mit désormais beaucoup de discrétion dans les visites qu'il lui fit, et il ne sollicita pas de consentement plus précis, car elle avait une manière de parler de l'avenir, de dire « plus tard », de faire des projets où leurs deux existences se trouvaient mêlées, qui répondait sans cesse, mieux et plus délicatement qu'une formelle acceptation. Duroy travaillait dur, dépensait peu, tâchait d'économiser quelque argent pour n'être point sans le sou au moment de son mariage, et il devenait aussi avare qu'il avait été prodigue. L'été se passa, puis l'automne, sans qu'aucun soupçon vînt à personne, car il se voyait peu et le plus naturellement du monde. Un soir, Madeleine lui dit, en le regardant au fond des yeux, « Vous n'avez pas encore annoncé notre projet à Madame de Marelle. »« Non, mon ami, vous ayant promis le secret, je n'en ai ouvert la bouche à âme qui vive. Eh bien, il serait temps de la prévenir. Moi, je me charge des Walter. Ce sera fait cette semaine, n'est-ce pas ?» Il avait rougi. « Oui, dès demain. » Elle détourna doucement les yeux, comme pour ne point remarquer son trouble, et reprit « Si vous le voulez, nous pourrons nous marier au commencement de mai. Ce serait très convenable. » J'obéis en tout, avec joie. Le 10 mai, qui est un samedi, me plairait beaucoup, parce que c'est mon jour de naissance. Soit, le 10 mai. Vos parents habitent près de Rouen, n'est-ce pas? Vous me l'avez dit du moins. Oui, près de Rouen, à Canteleu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont petits rentiers. Ah, j'ai un grand désir de les connaître. Il hésita, fort perplexe. Mais c'est que ils sont... Puis il prit son parti en homme vraiment fort. Ma chère amie, ce sont des paysans, des cabaretiers qui se sont saignés aux 4 membres pour me faire faire des études. Moi, je ne rougis pas d'eux, mais leur simplicité, leur rusticité pourrait peut-être vous gêner. Elle souriait délicieusement, le visage illuminé d'une bonté douce. Non, je les aimerais beaucoup. Nous irons les voir. Je le veux. Je vous reparlerai de ça. Moi aussi, je suis fille de petites gens. Mais je les ai perdus, moi, mes parents. Je n'ai plus personne au monde. Elle lui tendit la main et ajouta « Que vous ?» Et il se sentit attendri, remué, conquis, comme il ne l'avait encore été, par aucune femme. « J'ai pensé à quelque chose, dit-elle, mais c'est assez difficile à expliquer. » Il demanda « Quoi donc ?» Eh bien, voilà, mon cher. Je suis comme toutes les femmes. J'ai mes faiblesses, mes petitesses. J'aime ce qui brille, ce qui sonne. J'aurais adoré porter un nom noble. Est-ce que vous ne pourriez pas, à l'occasion de notre mariage, vous anoblir un peu? Elle avait rougi à son tour, comme si elle lui eût proposé une indélicatesse. Il répondit simplement « J'y ai bien souvent songé, mais cela ne me paraît pas facile. » « Pourquoi donc ?» Il se mit à rire. « Parce que j'ai peur de me rendre ridicule. » Elle haussa les épaules. « Mais pas du tout, pas du tout. Tout le monde le fait, et personne n'en rit. Séparez votre nom en 2. Duroy. Ça va très bien. »
Il répondit aussitôt, en homme qui connaît la question, « Non, ça ne va pas. C'est un procédé trop simple, trop commun, trop connu. Moi, j'avais pensé à prendre le nom de mon pays, comme pseudonyme littéraire d'abord, puis de l'ajouter peu à peu au mien, puis même plus tard, de couper en deux mon nom, comme vous me le proposiez. » Elle demanda, « Votre pays, c'est Canteleu ?»« Oui, mais elle hésitait. »« Non, je n'en aime pas la terminaison. Voyons, est-ce que nous ne pourrions pas modifier un peu ce mot Canteleu ?» Elle avait pris une plume sur la table et elle griffonnait des noms en étudiant leur physionomie. Soudain, elle s'écria « Tenez, voici !» Et elle lui tendit un papier où il lut « Madame Duroy de Cantel ». Il réfléchit quelques secondes, puis il déclara avec gravité « Oui, c'est très bon !» Et elle était enchantée et répétait « Duroy de Cantel, Duroy de Cantel, Madame Duroy de Cantel, c'est excellent, excellent !» Elle ajouta d'un air convaincu « Et vous verrez comme c'est facile à faire accepter par tout le monde. Mais il faut saisir l'occasion, car il serait trop tard ensuite. Vous allez dès demain signer vos chroniques D. de Cantel, et vos échos, tout simplement Duroy. Ça se fait tous les jours dans la presse, et personne ne s'étonnera de vous voir prendre un nom de guerre. Au moment de notre mariage, nous pourrons encore modifier un peu cela, en disant aux amis que vous aviez renoncé à votre dû par modestie, étant donné votre position, ou même sans rien dire du tout. Quel est le petit nom de votre père ? Alexandre. Elle murmura 2 ou 3 fois de suite « Alexandre, Alexandre », en écoutant la sonorité des syllabes, puis elle écrivit sur une feuille toute blanche « Monsieur et Madame Alexandre Duroy de Cantel ont l'honneur de vous faire part du mariage de Monsieur Georges Duroy de Cantel, leur fils, avec Madame Madeleine Forestier. » Elle regardait son écriture d'un peu loin, ravie de l'effet, et elle déclara « Avec un rien de méthode, on arrive à réussir tout ce qu'on veut. » Quand il se retrouva dans la rue, bien déterminé à s'appeler désormais Duroy, et même Duroy de Cantel, il lui sembla qu'il venait de prendre une importance nouvelle. Il marchait plus crânement, le front plus haut, la moustache plus fière, comme doit marcher un gentilhomme. Il sentait en lui une sorte d'envie joyeuse de raconter aux passants « Je m'appelle Duroy de Cantel ». Mais, à peine rentré chez lui, la pensée de Madame de Marelle l'inquiéta, et il lui écrivit aussitôt, afin de lui demander un rendez-vous pour le lendemain. « Ça sera dur, pensait-il, je vais recevoir une bourrasque de premier ordre. » Puis il en prit son parti, avec l'insouciance naturelle qui lui faisait négliger les choses désagréables de la vie, et il se mit à faire un article fantaisiste sur les impôts nouveaux à établir, afin de rassurer l'équilibre du budget. Il y fit figurer la particule nobiliaire pour 100 francs par an, et les titres, depuis baron jusqu'à prince, pour 500 jusqu'à 5000 francs. Et il signa D. de Cantel. Il reçut le lendemain un petit bleu de sa maîtresse, annonçant qu'elle arriverait à 1h. Il l'attendit avec un peu de fièvre, résolu d'ailleurs à brusquer les choses, à tout dire dès le début, puis, après la première émotion, à argumenter avec sagesse pour lui démontrer qu'il ne pouvait pas rester garçon indéfiniment, et que M. de Marelle s'obstinant à vivre, il avait dû songer à une autre qu'elle pour en faire sa compagne légitime. Il se sentait ému, cependant. Quand il entendit le coup de sonnette, son cœur se mit à battre. Elle se jeta dans ses bras. « Bonjour, belle amie !» Puis, trouvant froide son étreinte, elle le considéra et demanda « Qu'est-ce que tu as ?»« Assieds-toi, dit-il. Nous allons causer sérieusement. » Elle s'assit sans ôter son chapeau, relevant seulement sa voilette jusqu'au-dessus du front,
Et elle attendit. Il avait baissé les yeux. Il préparait son début. Il commença d'une voix lente. « Ma chère amie, tu me vois fort troublé, fort triste et fort embarrassé de ce que j'ai à t'avouer. Je t'aime beaucoup, je t'aime vraiment du fond du cœur. Aussi, la crainte de te faire de la peine m'afflige-t-elle plus encore que la nouvelle que je vais t'apprendre. » Elle pâlissait, se sentant trembler, et elle balbutia. « Qu'est-ce qu'il y a? Dis vite !» Il prononça d'un ton triste, mais résolu, avec cet accablement fin dont on use pour annoncer les malheurs heureux. « Il y a que je me marie. » Elle poussa un soupir de femme qui va perdre connaissance, un soupir douloureux venu du fond de la poitrine. Puis elle se mit à suffoquer, sans pouvoir parler, tant elle haletait. Voyant qu'elle ne disait rien, il reprit « Tu ne te figures pas combien j'ai souffert avant d'arriver à cette résolution. Mais je n'ai ni situation, ni argent, je suis seul, perdu dans Paris. Il me fallait auprès de moi quelqu'un qui fût surtout un conseil, une consolation et un soutien. C'est une associée, une alliée que j'ai cherchée et que j'ai trouvée. » Il se tut, espérant qu'elle répondrait, s'attendant à une colère furieuse, à des violences, à des injures. Elle avait appuyé une main sur son cœur, comme pour le contenir, et elle respirait toujours par secousses pénibles qui lui soulevaient les seins et lui remuaient la tête. Il prit la main restée sur le bras du fauteuil, mais elle la retira brusquement. Puis elle murmura, comme tombée dans une sorte d'hébétude, « Oh, mon Dieu !» Il s'agenouilla devant elle, sans oser la toucher cependant, et il balbutia, plus ému par ce silence qu'il ne l'eût été par des emportements. « Clo, ma petite Clo, comprends bien ma situation, comprends bien ce que je suis. Oh, si j'avais pu t'épouser, toi, quel bonheur! Mais tu es mariée, que pouvais-je faire? Réfléchis, voyons, réfléchis. Il faut que je me pose dans le monde, et je ne le puis pas faire tant que je n'aurai pas d'intérieur. Si tu savais, il y a des jours où j'avais envie de tuer ton mari. » Il parlait de sa voix douce, voilée, séduisante, une voix qui entrait comme une musique dans l'oreille. Il vit deux larmes grossir lentement dans les yeux fixes de sa maîtresse, puis couler sur ses joues, tandis que deux autres se formaient déjà au bord des paupières. Il murmura « Oh, ne pleure pas, Clo, ne pleure pas. Je t'en supplie, tu me fends le cœur. » Alors, elle fit un effort, un grand effort, pour être digne et fière. Et elle demanda, avec ce ton chevrotant des femmes qui vont sangloter, « Qui est-ce » Il hésita une seconde, puis, comprenant qu'il le fallait, « Madeleine Forestier. » Madame de Marelle tressaillit de tout son corps. Puis elle demeura muette, songeant avec une telle attention qu'elle paraissait avoir oublié qu'il était à ses pieds. Et deux gouttes transparentes se formaient sans cesse dans ses yeux, tombaient, se reformaient encore. Elle se leva. Duroy devina qu'elle allait partir, sans lui dire un mot, sans reproche et sans pardon, et il en fut blessé, humilié, au fond de l'âme. Voulant la retenir, il saisit à plein bras sa robe, enlaçant à travers l'étoffe ses jambes rondes, qu'il sentit se roidir pour résister. Il suppliait « Je t'en conjure, ne t'en vas pas comme ça !» Alors, elle le regarda, de haut en bas. Elle le regarda avec cet œil mouillé, désespéré, si charmant et si triste, qui montre toute la douleur d'un cœur de femme. Et elle balbutia « Je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à faire. Tu as raison.
Tu as bien choisi ce qu'il te fallait. » Et, s'étant dégagée d'un mouvement en arrière, elle s'en alla, sans qu'il tentât de la retenir plus longtemps. Demeuré seul, il se releva, étourdi comme s'il avait reçu un orion sur la tête, puis, prenant son parti, il murmura « Ma foi, tant pis, ou tant mieux, ça y est, sans scène, j'aime autant ça. » Et, soulagé d'un poids énorme, se sentant tout à coup libre, délivré, à l'aise pour sa vie nouvelle, il se mit à boxer contre le mur en lançant de grands coups de poing, dans une sorte d'ivresse de succès et de force, comme s'il se fût battu contre la destinée. Quand madame Forestier lui demanda « Vous avez prévenu madame de Marelle ?» il répondit avec tranquillité « Mais oui !» Elle le fouillait de son œil clair. « Et ça ne l'a pas ému ?»« Mais non, pas du tout. Elle a trouvé ça très bien, au contraire. » La nouvelle fut bientôt connue. Les uns s'étonnèrent, d'autres prétendirent l'avoir prévue, d'autres encore sourirent, en laissant entendre que ça ne les surprenait point. Le jeune homme, qui signait maintenant D. de Cantel ses chroniques, du roi ses échos et du roi les articles politiques qu'il commençait à donner de temps en temps, passait la moitié des jours chez sa fiancée, qui le traitait avec une familiarité fraternelle où entrait cependant une tendresse vraie mais cachée, une sorte de désir dissimulé comme une faiblesse. Elle avait décidé que le mariage se ferait en grand secret, en présence des seuls témoins, et qu'on partirait le soir même pour Rouen. On irait le lendemain embrasser les vieux parents du journaliste, et on demeurerait quelques jours auprès d'eux. Duroy s'était efforcé de la faire renoncer à ce projet, mais n'ayant pu y parvenir, il s'était soumis à la fin. Donc, le 10 mai étant venu, les nouveaux époux, ayant jugé inutiles les cérémonies religieuses, puisqu'ils n'avaient invité personne, rentrèrent pour fermer leur mal après un court passage à la mairie, et ils prirent à la gare Saint-Lazare le train de 6 heures du soir qui les emporta vers la Normandie. Ils n'avaient guère échangé 20 paroles jusqu'au moment où ils se trouvèrent seuls dans le wagon. Dès qu'ils se sentirent en route, ils se regardèrent et se mirent à rire pour cacher une certaine gêne qui ne voulait point laisser voir. Le train traversait doucement la longue gare des Batignolles, puis il franchit la plaine galeuse qui va des fortifications à la Seine. Duroy et sa femme, de temps en temps, prononçaient quelques mots inutiles, puis se tournaient de nouveau vers la portière. Quand ils passèrent le pont d'Asnières, une gaieté les saisit à la vue de la rivière couverte de bateaux, de pêcheurs et de canotiers. Le soleil, un puissant soleil de mai, répandait sa lumière oblique sur les embarcations et sur le fleuve calme qui semblait immobile, sans courant et sans remous, figé sous la chaleur et la clarté du jour finissant. Une barque à voile, au milieu de la rivière, ayant tendu sur ses deux bords 2 grands triangles de toile blanche pour cueillir les moindres souffles de brise, avait l'air d'un énorme oiseau prêt à s'envoler. Duroy murmura « J'adore les environs de Paris. J'ai des souvenirs de fruitures qui sont les meilleurs de mon existence. » Elle répondit « Et les canots, comme c'est gentil de glisser sur l'eau au coucher du soleil. » Puis ils se turent, comme s'ils n'avaient point osé continuer ces épanchements sur leur vie passée. Ils demeurèrent muets, savourant peut-être déjà la poésie des regrets. Duroy, assis en face de sa femme, prit sa main et la baisa lentement. « Quand nous serons revenus, dit-il, nous irons quelquefois dîner à Chatou. » Elle murmura « Nous aurons tant de choses à faire » sur un ton qui semblait signifier « Il faudra sacrifier l'agréable à l'utile. » Il tenait toujours sa main
se demandant avec inquiétude par quelle transition il arriverait aux caresses. Il n'eût point été troublé de même devant l'ignorance d'une jeune fille, mais l'intelligence alerte et rusée qu'il sentait en Madeleine rendait embarrassée son attitude. Il avait peur de lui sembler niais, trop timide ou trop brutal, trop lent ou trop prompt. Il serrait cette main par petite pression, sans qu'elle répondît à son appel. Il dit « Ça me semble très drôle que vous soyez ma femme. » Elle parut surprise. « Pourquoi ça ?»« Je ne sais pas. Ça me semble drôle. J'ai envie de vous embrasser et je m'étonne d'en avoir le droit. » Elle lui tendit tranquillement sa joue, qu'il baisa comme il eût baisé celle d'une sœur. Il reprit « La première fois que je vous ai vu, vous savez bien, à ce dîner où m'avait invité Forestier, j'ai pensé « Sacristi, si je pouvais découvrir une femme comme ça, eh bien, c'est fait, je l'ai. » Elle murmura « C'est gentil », et elle le regardait tout droit, finement, de son œil toujours souriant. Il songeait « Je suis trop froid, je suis stupide, je devrais aller plus vite que ça. » Et il demanda « Comment aviez-vous donc fait la connaissance de Forestier ?» Elle répondit, avec une malice provocante « Est-ce que nous allons à Rouen pour parler de lui ?» Il rougit « Je suis bête. Vous m'intimidez beaucoup. » Elle fut ravie. « Moi ? Pas possible. D'où vient ça ?» Il s'était assis à côté d'elle, tout près. Elle cria « Oh, un cerf !» Le train traversait la forêt de Saint-Germain, et elle avait vu un chevreuil effrayé franchir d'un bond une allée. Duroy, s'étant penché pendant qu'elle regardait par la portière ouverte, posa un long baiser, un baiser d'amant dans les cheveux de son cou. Elle demeura quelques moments immobile, puis, relevant la tête, « Vous me chatouillez, finissez !» Mais il ne s'en allait point, promenant doucement, en une caresse énervante et prolongée, sa moustache frisée sur la chair blanche. Elle se secoua. « Finissez donc !» Il avait saisi la tête de sa main droite, glissée derrière elle, et il la tournait vers lui. Puis il se jeta sur sa bouche comme un épervier sur une proie. Elle se débattait, le repoussait, tâchait de se dégager. Elle y parvint enfin et répéta « Mais finissez donc !» Il ne l'écoutait plus, l'étreignant, la baisant d'une lèvre avide et frémissante, essayant de la renverser sur les coussins du wagon. Elle se dégagea d'un grand effort et, se levant avec vivacité, « Oh, voyons, Georges, finissez! Nous ne sommes pourtant plus des enfants. Nous pouvons bien attendre Rouen. » Il demeurait assis, très rouge, et glacé par ces mots raisonnables. Puis, ayant repris quelque sang-froid, « Soit, j'attendrai, dit-il avec gaieté, mais je ne suis plus fichu de prononcer 20 paroles jusqu'à l'arrivée. Et songez que nous traversons Poissy. »« C'est moi qui parlerai, dit-elle. Elle se rassit doucement auprès de lui, et elle parla, avec précision, de ce qu'il ferait à leur retour. Il devait conserver l'appartement qu'elle habitait avec son premier mari, et Duroy héritait aussi des fonctions et du traitement de Forestier à la vie française. Avant leur union, du reste, elle avait réglé, avec une sûreté d'homme d'affaires, tous les détails financiers du ménage. Ils s'étaient associés sous le régime de la séparation de biens, et tous les cas étaient prévus qui pouvaient survenir. Mort, divorce, naissance d'un ou de plusieurs enfants. Le jeune homme apportait 4 000 francs, disait-il, mais sur cette somme, il en avait emprunté 1500. Le reste provenait d'économies faites dans l'année en prévision de l'événement. La jeune femme apportait 40 000 francs que lui avait laissé Forestier, disait-elle. Elle revint à lui, citant son exemple. C'était un garçon très économe, très rangé, très travailleur.
Il aurait fait fortune en peu de temps. Duroy n'écoutait plus, tout occupé d'autres pensées. Elle s'arrêtait parfois pour suivre une idée intime, puis reprenait. « D'ici à 3 ou 4 ans, vous pouvez fort bien gagner de 30 à 40 000 francs par an. C'est ce qu'aurait eu Charles s'il avait vécu. » Georges, qui commençait à trouver longue la leçon, répondit « Il me semblait que nous n'allions pas à Rouen pour parler de lui. » Elle lui donna une petite tape sur la joue. « C'est vrai, j'ai tort. » Elle riait. Il affectait de tenir ses mains sur ses genoux, comme les petits garçons bien sages. « Vous avez l'air niais comme ça, dit-elle. Il répliqua « C'est mon rôle, auquel vous m'avez d'ailleurs rappelé tout à l'heure, et je n'en sortirai plus. » Elle demanda « Pourquoi ?»« Parce que c'est vous qui prenez la direction de la maison, et même celle de ma personne. Cela vous regarde, en effet, comme veuve. » Elle fut étonnée. « Que voulez-vous dire, au juste ? Que vous avez une expérience qui doit dissiper mon ignorance et une pratique du mariage qui doit dégourdir mon innocence de célibataire. Voilà, na !» Elle s'écria. « C'est trop fort !» Il répondit. « C'est comme ça. Je ne connais pas les femmes, moi, na. Et vous connaissez les hommes, vous, puisque vous êtes veuve, na. C'est vous qui allez faire mon éducation ce soir, na. Et vous pouvez même commencer tout de suite, si vous voulez, na. » Elle s'écria, très égayée. « Oh, par exemple, si vous comptez sur moi pour ça ?» Il prononça, avec une voix de collégien qui bredouille sa leçon. « Mais oui, na, j'y compte. Je compte même que vous me donnerez une instruction solide, en 20 leçons. 10 pour les éléments, la lecture et la grammaire, 10 pour les perfectionnements et la rhétorique. Je ne sais rien, moi, na. » Elle s'écria, s'amusant beaucoup. « T'es bête !» Il reprit. « Puisque tu commences par me tutoyer, j'imiterai aussitôt cet exemple, et je te dirai, mon amour, que je t'adore de plus en plus, de seconde en seconde, et que je trouve Rouen bien loin. » Elle parlait maintenant avec des intonations d'acteur, avec un jeu plaisant de figure qui divertissait la jeune femme, habituée aux manières et aux joyeusetés de la grande bohème des hommes de lettres. Elle regardait de côté, le trouvant vraiment charmant, éprouvant l'envie qu'on a de croquer un fruit sur l'arbre et l'hésitation du raisonnement qui conseille d'attendre le dîner pour le manger à son heure. Alors elle dit, devenant un peu rouge aux pensées qui l'assaillaient, « Mon petit élève, croyez mon expérience, ma grande expérience. Les baisers en wagon ne valent rien, ils tournent sur l'estomac. » Puis elle rougit davantage encore, en murmurant « Il ne faut jamais couper son blé en herbe. » Il ricanait, excité par les sous-entendus qu'il sentait glisser dans cette jolie bouche, et il fit le signe de la croix avec un marmottement des lèvres, comme s'il eût murmuré une prière. Puis il déclara « Je viens de me mettre sous la protection de saint Antoine, patron des tentations. Maintenant, je suis de bronze. » La nuit venait doucement, enveloppant d'ombres transparentes, comme d'un crêpe léger, la grande campagne qui s'étendait à droite. Le train longeait la Seine, et les jeunes gens se mirent à regarder dans le fleuve, déroulé comme un large ruban de métal poli, à côté de la voie, des reflets rouges, des taches tombées du ciel que le soleil, en s'en allant, avait frotté de pourpre et de feu. Ces lueurs s'éteignaient peu à peu, devenaient foncées, s'assombrissaient tristement, et la campagne se noyait dans le noir, avec ce frisson sinistre, ce frisson de mort, que chaque crépuscule fait passer sur la terre. Cette mélancolie du soir, entrant par la portière ouverte, pénétrait les âmes, si gaies tout à l'heure, des deux époux devenus silencieux. Ils s'étaient rapprochés l'un de l'autre pour regarder cette agonie du jour, de ce beau jour clair de mai. À Mantes, on avait allumé le petit quinquet à l'huile qui répandait sur le drap gris des capitons sa clarté jaune et tremblotante. Duroy enlaça la taille de sa femme et la serra contre lui. Son désir aigu de tout à l'heure devenait de la tendresse.
une tendresse alanguie, une envie molle de menues caresses consolantes, de ces caresses dont on berce les enfants. Il murmura tout bas « Je t'aimerais bien, ma petite Mad ». La douceur de cette voix émut la jeune femme, lui fit passer sur la chair un frémissement rapide, et elle offrit sa bouche en se penchant sur lui, car il avait posé sa joue sur le tiède appui des seins. Ce fut un très long baiser, muet et profond, puis un sursaut, une brusque et folle étreinte, une courte lutte essoufflée, un accouplement violent et maladroit. Puis ils restèrent aux bras l'un de l'autre, un peu déçus tous deux, lasses et tendres encore, jusqu'à ce que le sifflet du train annonçât une gare prochaine. Elle déclara, en tapotant du bout des doigts les cheveux ébouriffés de ses tempes, « C'est très bête, nous sommes des gamins !» Mais il lui baisait les mains, allant de l'une à l'autre avec une rapidité fiévreuse, et il répondit « Je t'adore, ma petite Mad !» Jusqu'à Rouen, ils demeurèrent presque immobiles, la joue contre la joue, les yeux dans la nuit de la portière, où l'on voyait passer parfois les lumières des maisons, et ils rêvassaient, contents de se sentir si proches, et dans l'attente grandissante d'une étreinte plus intime et plus libre. Ils descendirent dans un hôtel dont les fenêtres donnaient sur le quai, et ils se mirent au lit après avoir un peu soupé, très peu. La femme de chambre les réveilla le lendemain lorsque 8 heures venaient de sonner. Quand ils eurent bu la tasse de thé posée sur la table de nuit, Duroy regarda sa femme, puis, brusquement, avec l'élan joyeux d'un homme heureux qui vient de trouver un trésor, il la saisit dans ses bras en balbutiant « Ma petite Mad, je sens que je t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. » Elle souriait de son sourire confiant et satisfait, et elle murmura, en lui rendant ses baisers, « Et moi aussi, peut-être. » Mais il demeurait inquiet de cette visite à ses parents. Il avait déjà souvent prévenu sa femme, il l'avait préparée, sermonnée. Il crut bon de recommencer. « Tu sais, ce sont des paysans de campagne, et non pas d'opéra comique. » Elle riait. « Mais je le sais, tu me l'as assez dit. Voyons, lève-toi et laisse-moi me lever aussi. » Il sauta du lit et, mettant ses chaussettes, « Nous serons très mal à la maison, très mal. Il n'y a qu'un vieux lit à paillasse dans ma chambre. On ne connaît pas les sommiers à Canteleu. » Elle semblait enchantée. « Tant mieux, ce sera charmant de mal dormir auprès de toi et d'être réveillée par le chant des coqs. » Elle avait passé son peignoir, un grand peignoir de flanelle blanche, que Duroy reconnut aussitôt. Cette vue lui fut désagréable. Pourquoi? Sa femme possédait, il le savait bien, une douzaine entière de ses vêtements de matinée. Elle ne pouvait pourtant point détruire son trousseau pour en acheter un neuf. N'importe. Il eût voulu que son linge de chambre, son linge de nuit, son linge d'amour ne fût plus le même qu'avec l'autre. Il lui semblait que l'étoffe moelleuse et tiède devait avoir gardé quelque chose du contact de Forestier. Et il alla vers la fenêtre en allumant une cigarette. La vue du port, du large fleuve plein de navires, aux mâts légers, de vapeurs trapues que des machines tournantes vidaient à grand bruit sur les quais, le remua, bien qu'il connût cela depuis longtemps, et il s'écria « Bigre, que c'est beau !» Madeleine accourut et, posant ses 2 mains sur une épaule de son mari, penchée vers lui dans un geste abandonné, elle demeura ravie, émue. Elle répétait « Oh, que c'est joli! Je ne savais pas qu'il y eût tant de bateaux que ça !» Ils partirent 1 heure plus tard, car ils devaient déjeuner chez les vieux, prévenus depuis quelques jours. Un fiacre découvert et rouillé les emporta avec un bruit de chaudronnerie secouée. Ils suivirent un long boulevard, assez laid, puis traversèrent des prairies,
où coulait une rivière, puis ils commencèrent à gravir la côte. Madeleine, fatiguée, s'était assoupie sous la caresse pénétrante du soleil qui la chauffait délicieusement au fond de la vieille voiture, comme si elle eût été couchée dans un bain tiède de lumière et d'air champêtre. Son mari la réveilla. « Regarde, dit-il. » Il venait de s'arrêter aux 2/3 de la montée, à un endroit renommé pour la vue où l'on conduit tous les voyageurs. On dominait l'immense vallée, longue et large, que le fleuve clair parcourait d'un bout à l'autre, avec de grandes ondulations. On le voyait venir de là-bas, taché par des îles nombreuses et décrivant une courbe avant de traverser Rouen. Puis la ville apparaissait sur la rive droite, un peu noyée dans la brume matinale, avec des éclats de soleil sur ses toits et ses 1000 clochers légers, pointus ou trapus, frêles et travaillés comme des bijoux géants, ses tours carrées ou rondes, coiffées de couronnes héraldiques, ses beffrois, ses clochetons, tout le peuple gothique des sommets d'église que dominait la flèche aiguë de la cathédrale, surprenante aiguille de bronze, laide, étrange et démesurée, la plus haute qui soit au monde. Mais en face, de l'autre côté du fleuve, s'élevaient, rondes et renflées à leur fête, les minces cheminées d'usines du vaste faubourg de Saint-Sévère. Plus nombreuses que leurs frères les clochers, elles dressaient jusque dans la campagne lointaine leurs longues colonnes de briques et soufflaient dans le ciel bleu leur haleine noire de charbon. Et la plus élevée de toutes, aussi haute que la pyramide de Khéops, le second des sommets dus au travail humain, presque l'égal de sa fière comme mère, la flèche de la cathédrale, la grande pompe à feu de la foudre, semblait la reine du peuple travailleur et fumant des usines, comme sa voisine était la reine de la foule pointue des monuments sacrés. Là-bas, derrière la ville ouvrière, s'étendait une forêt de sapins, et la Seine ayant passé entre les deux cités, continuait sa route, longeait une grande côte onduleuse, boisée en haut et montrant par places ses eaux de pierre blanche. Puis elle disparaissait à l'horizon, après avoir encore décrit une longue courbe arrondie. On voyait des navires montant et descendant le fleuve, traînés par des barques à vapeur, grosses comme des mouches, et qui crachaient une fumée épaisse. Des îles, étalées sur l'eau, s'alignaient toujours l'une au bout de l'autre, ou bien laissant entre elles de grands intervalles, comme les grains inégaux d'un chapelet verdoyant. Le cocher du fiacre attendait que les voyageurs eussent fini de s'extasier. Il connaissait par expérience la durée de l'admiration de toutes les races de promeneurs. Mais quand il se remit en marche, Duroy aperçut soudain, à quelques centaines de mètres, 2 vieilles gens qui s'en venaient, et il sauta de la voiture en criant « Les voilà, je les reconnais !» C'étaient 2 paysans, l'homme et la femme, qui marchaient d'un pas irrégulier, en se balançant et se heurtant parfois de l'épaule. L'homme était petit, trapu, rouge et un peu ventru, vigoureux malgré son âge. La femme grande, sèche, voûtée, triste, la vraie femme de peine des champs, qui a travaillé dès l'enfance et qui n'a jamais ri, tandis que le mari blaguait en buvant avec les pratiques. Madeleine aussi était descendue de voiture, et elle regardait venir ces 2 pauvres êtres, avec un serrement de cœur, une tristesse qu'elle n'avait point prévue. Ils ne reconnaissaient point leur fils, ce beau monsieur, et n'auraient jamais deviné leur bru dans cette belle dame en robe claire. Ils allaient, sans parler, et vite, au-devant de l'enfant attendu, sans regarder ces personnes de la ville que suivait une voiture. Ils passaient. Georges, qui riait, cria « Bonjour, paix du roi !» Ils s'arrêtèrent net, tous les 2, stupéfaits d'abord, puis abrutis de surprise. La vieille se remit la première et balbutia, sans faire un pas. « J'ai dit, notre vieux !
Le jeune homme répondit « Mais oui, c'est moi, l'âmé du roi !» Et marchant à elle, il l'embrassa sur les 2 joues d'un gros baiser de fils, puis il frotta ses tempes contre les tempes du père, qui avait ôté sa casquette, une casquette à la mode de Rouen, en soie noire, très haute, pareille à celle des marchands de bœufs. Puis Georges annonça « Voilà ma femme !» Et les 2 campagnards regardèrent Madeleine. Ils la regardèrent comme on regarde un phénomène, avec une crainte inquiète, jointe à une sorte d'approbation satisfaite chez le père, à une inimitié jalouse chez la mère. L'homme, qui était d'un naturel joyeux, tout imbibé par une gaieté de cidre doux et d'alcool, s'enhardit et demanda, avec une malice au coin de l'œil, « Est-ce pouvons-ils l'embrasser tout de même ?» Le fils répondit « Parbleu !» Et Madeleine, mal à l'aise, tendit ses 2 joues au bécot sonore du paysan, qui s'essuya ensuite les lèvres d'un revers de main. La vieille, à son tour, baisa sa belle-fille avec une réserve hostile. Non, ce n'était point la bru de ses rêves. La grosse et fraîche fermière, rouge comme une pomme et ronde comme une jument poulinière. Elle avait l'air d'une traînée, cette dame-là, avec ses falbalas et son musc, car tous les parfums, pour la vieille, étaient du musc. Et on se remit en marche à la suite du fiacre qui portait la malle des nouveaux époux. Le vieux prit son fils par le bras et, le retenant en arrière, il demanda avec intérêt « Eh ben, ça va-t-il, les affaires ?»« Mais oui, très bien. »« Allons, suffit, tant mieux. Dis-moi, ta femme, est-y aisée ?» Georges répondit « 40 000 francs. » Le père poussa un léger sifflement d'admiration et ne put que murmurer « Bougre !» tant il fut ému par la somme. Puis il ajouta avec une conviction sérieuse « Nom d'un nom, c'est une belle femme !» Car il la trouvait de son goût, lui, et il avait passé pour connaisseur dans le temps. Madeleine et la mère marchaient côte à côte, sans dire un mot. Les 2 hommes les rejoignirent. On arrivait au village, un petit village en bordure sur la route, formé de 10 maisons de chaque côté, maisons de bourg et masures de ferme, les unes en briques, les autres en argile, celle-ci coiffée de chaume et celle-là d'ardoise. Le café du père du roi, à la belle vue, une bicoque composée d'un rez-de-chaussée et d'un grenier, se trouvait à l'entrée du pays, à gauche. Une branche de pin, accrochée sur la porte, indiquait, à la mode ancienne, que les gens altérés pouvaient entrer. Le couvert était mis dans la salle du cabaret, sur 2 tables rapprochées et cachées par 2 serviettes. Une voisine, venue pour aider au service, salua d'une grande révérence en voyant apparaître une aussi belle dame. Puis, reconnaissant Georges, elle s'écria « Seigneur Jésus, c'est ité, petit haut !» Il répondit gaiement « Oui, c'est moi, l'âmé Brulin !» Et il l'embrassa aussitôt, comme il avait embrassé père et mère. Puis il se tourna vers sa femme. « Viens dans notre chambre, dit-il. Tu te débarrasseras de ton chapeau. » Il la fit entrer par la porte de droite, dans une pièce froide, carrelée, toute blanche, avec ses murs peints à la chaux et son lit aux rideaux de coton. Un crucifix au-dessus d'un bénitier et 2 images coloriées, représentant Paul et Virginie sous un palmier bleu et Napoléon Ier sur un cheval jaune, ornaient seuls cet appartement propre et désolant. Dès qu'ils furent seuls, il embrassa Madeleine. « Bonjour, Mad. Je suis content de revoir les vieux. Quand on est à Paris, on n'y pense pas. Et puis, quand on se retrouve, ça fait plaisir tout de même. » Mais le père criait en tapant du poing la cloison « Allons, allons, la soupe est cuite !» Et il fallut se mettre à table. Ce fut un long déjeuner de paysans, avec une suite de plats mal assortis, une andouille après un gigot, une omelette après l'andouille. Le père du roi
mis en joie par le cidre et quelques verres de vin, lâchait le robinet de ses plaisanteries de choix, celles qu'il réservait pour les grandes fêtes. Histoires grivoises et malpropres arrivées à ses amis, affirmait-il. Georges, qui les connaissait toutes, riait cependant, grisé par l'air natal, ressaisi par l'amour inné du pays, des lieux familiers dans l'enfance, par toutes les sensations, tous les souvenirs retrouvés, toutes les choses d'autrefois revues, des riens, une marque de couteau dans une porte, une chaise boiteuse rappelant un petit fait, des odeurs de sol, le grand souffle de résine et d'arbres venus de la forêt voisine, les senteurs du logis, du ruisseau, du fumier. La mère du roi ne parlait point, toujours triste et sévère, épiant de l'œil sa bru avec une haine éveillée dans le cœur, une haine de vieille travailleuse, de vieille rustique aux doigts usés, aux membres déformés par les dures besognes, contre cette femme de ville qui lui inspirait une répulsion de maudite, de réprouvée, d'être impure, fait pour la fainéantise et le péché. Elle se levait à tout moment pour aller chercher les plats, pour verser dans des verres la boisson jaune et aigre de la carafe, ou le cidre roux, mousseux et sucré des bouteilles dont le bouchon sautait comme celui de la limonade gazeuse. Madeleine ne mangeait guère, ne parlait guère, demeurait triste, avec son sourire ordinaire figé sur les lèvres, mais un sourire morne, résigné. Elle était déçue, navrée. Pourquoi? Elle avait voulu venir. Elle n'ignorait point qu'elle allait chez des paysans, chez de petits paysans. Comment les avait-elle donc rêvés, elle, qui ne rêvait pas d'ordinaire? Le savait-elle? Est-ce que les femmes n'espèrent point toujours autre chose que ce qui est? Les avait-elle vues de loin plus poétiques? Non, mais plus littéraires, peut-être, plus nobles, plus affectueux, plus décoratifs. Pourtant, elle ne les désirait point distingués comme ceux des romans. D'où venait donc qui la choquaient par mille choses menues, invisibles, par mille grossièretés insaisissables, par leur nature même de rustre, par ce qu'ils disaient, par leurs gestes et leur gaieté. Elle se rappelait sa mère à elle, dont elle ne parlait jamais à personne, une institutrice séduite, élevée à Saint-Denis et morte de misère et de chagrin, quand Madeleine avait 12 ans. Un inconnu avait fait élever la petite fille, son père, sans doute. Qui était-il? Elle ne le sut point au juste, bien qu'elle eût de vagues soupçons. Le déjeuner ne finissait pas. Des consommateurs entraient maintenant, serraient les mains du père du roi, s'exclamaient en voyant le fils, et, regardant de côté la jeune femme, clignaient de l'œil avec malice. Ce qui signifiait « Sacré matin, elle n'est pas piquée des vers, l'épouse à Georges du roi !» D'autres, moins intimes, s'asseyaient devant les tables de bois et criaient « 1 litre, une chope, 2 fines, un raspail !» Et ils se mettaient à jouer au domino, en tapant à grand bruit les petits carrés d'os, blancs et noirs. La mère du roi ne cessait plus d'aller et de venir, servant les pratiques avec son air lamentable, recevant l'argent, essuyant les tables du coin de son tablier bleu. La fumée des pipes de terre et des cigares d'un sou emplissait la salle. Madeleine se mit à tousser et demanda « Si nous sortions, je n'en puis plus. » On n'avait point encore fini. Le vieux du roi fut mécontent, alors elle se leva et alla s'asseoir sur une chaise, devant la porte, sur la route, en attendant que son beau-père et son mari eussent achevé leur café et leur petit verre. Georges la rejoignit bientôt. « Veux-tu dégringoler jusqu'à la Seine ?» dit-il. Elle accepta avec joie. « Ah oui, allons !» Ils descendirent la montagne, louèrent un bateau à Croisset, et ils passèrent le reste de l'après-midi le long du Nil, sous les saules,
somnolents tous deux dans la chaleur douce du printemps et bercés par les petites vagues du fleuve. Puis ils remontèrent à la nuit tombante. Le repas du soir, à la lueur d'une chandelle, fut plus pénible encore pour Madeleine que celui du matin. Le père du roi, qui avait une demi-soulerie, ne parlait plus. La mère gardait sa mine revêche. La pauvre lumière jetait sur les murs gris les ombres des têtes, avec des nez énormes et des gestes démesurés. On voyait parfois une main géante lever une fourchette, pareille à une fourche, vers une bouche qui s'ouvrait comme une gueule de monstre, quand quelqu'un, se tournant un peu, présentait son profil à la flamme jaune et tremblotante. Dès que le dîner fut achevé, Madeleine entraîna son mari dehors pour ne point demeurer dans cette salle sombre, où flottait toujours une odeur âcre de vieilles pipes et de boissons répandues. Quand ils furent sortis, « Tu t'ennuies déjà ?» dit-il. Elle voulut protester. Il l'arrêta. « Non, je l'ai bien vu. Si tu le désires, nous repartirons demain. » Elle murmura. « Oui, je veux bien. » Ils allaient devant eux, doucement. C'était une nuit tiède, dont l'ombre caressante et profonde semblait pleine de bruits légers, de frôlements, de souffles. Ils étaient entrés dans une allée étroite, sous des arbres très hauts, entre deux taillis d'un noir impénétrable. Elle demanda « Où sommes-nous » Il répondit « Dans la forêt. »« Elle est grande ?»« Très grande, une des plus grandes de la France. » Une senteur de terre, d'arbres, de mousse, ce parfum frais et vieux, des bois touffus, faits de la sève des bourgeons et de l'herbe morte et moisie des fourrés, semblait dormir dans cette allée. En levant la tête, Madeleine apercevait des étoiles entre les sommets des arbres, et bien qu'aucune brise ne remuât les branches, elle sentait autour d'elle la vague palpitation de cet océan de feuilles. Un frisson singulier lui passa dans l'âme et lui courut sur la peau. Une angoisse confuse lui serra le cœur. Pourquoi? Elle ne comprenait pas, mais il lui semblait qu'elle était perdue, noyée, entourée de périls, abandonnée de tous, seule au monde, sous cette voûte vivante qui frémissait là-haut. Elle murmura « J'ai un peu peur, je voudrais retourner. » « Eh bien, revenons. Et nous repartirons pour Paris demain ? » ?»« Oui, demain. »« Demain matin ? » ?»« Demain matin, si tu veux. » Ils rentrèrent. Les vieux étaient couchés. Elle dormit mal, réveillée sans cesse par tous les bruits nouveaux pour elle de la campagne, les cris des chouettes, le grognement d'un porc enfermé dans une hutte contre le mur, et le chant d'un coq qui claironna dès minuit. Elle fut levée et prête à partir aux premières lueurs de l'aurore. Quand Georges annonça aux parents qu'il allait s'en retourner, ils demeurèrent saisis tous deux, puis ils comprirent d'où venait cette volonté. Le père demanda simplement « Te reverront-ils bientôt ?»« Mais oui, dans le courant de l'été. »« Allons, tant mieux. » La vieille grogna. « Te souhaite de ne point regretter ce que t'as fait. » Il leur laissa 200 francs en cadeau pour calmer leur mécontentement, et le fiacre qu'un gamin était allé chercher, ayant paru vers 10 heures, les nouveaux époux embrassèrent les vieux paysans et repartirent. Comme ils descendaient la côte, Duroy se mit à rire. « Voilà, dit-il, je t'avais prévenu. Je n'aurais pas dû te faire connaître monsieur et madame Duroy de Cantel, père et mère. » Elle se mit à rire aussi et répliqua « Je suis enchantée maintenant. Ce sont de braves gens que je commence à aimer beaucoup. Je leur enverrai des gâteries de Paris. » Puis elle murmura « Duroy de Cantel. Tu verras que personne ne s'étonnera de nos lettres de faire part. Nous raconterons que nous avons passé 8 jours dans la propriété de tes parents. » Et, se rapprochant de lui,
Elle effleura d'un baiser le bout de sa moustache. « Bonjour, Jo. » Elle répondit « Bonjour, Mad », en passant une main derrière sa taille. On apercevait au loin, dans le fond de la vallée, le grand fleuve déroulé comme un ruban d'argent sous le soleil du matin, et toutes les cheminées des usines qui soufflaient dans le ciel leurs nuages de charbon, et tous les clochers pointus dressés sur la vieille cité. Chapitre 2. Les Duroy étaient rentrés à Paris depuis 2 jours, et le journaliste avait repris son ancienne besogne en attendant qu'il quittât le service des Échos pour s'emparer définitivement des fonctions de forestier et se consacrer tout à fait à la politique. Il remontait chez lui ce soir-là, au logis de son prédécesseur, le cœur joyeux, pour dîner, avec le désir éveillé d'embrasser tout à l'heure sa femme, dont il subissait vivement le charme physique et l'insensible domination. En passant devant une fleuriste, au bas de la rue Notre-Dame de Lorette, il eut l'idée d'acheter un bouquet pour Madeleine, et il prit une grosse botte de roses, à peine ouverte, un bouquet de boutons parfumés. À chaque étage de son nouvel escalier, il se regardait complaisamment dans cette glace, dont la vue lui rappelait sans cesse sa première entrée dans la maison. Il sonna, ayant oublié sa clé, et le même domestique, qu'il avait gardé aussi sur le conseil de sa femme, vint ouvrir. Georges demanda « Madame est rentrée ?»« Oui, monsieur. » Mais, en traversant la salle à manger, il demeura fort surpris d'apercevoir 3 couverts, et la porte du salon étant soulevée, il vit Madeleine qui disposait dans un vase de la cheminée une botte de roses toute pareille à la sienne. Il fut contrarié, mécontent, comme si on lui eût volé son idée, son attention, et tout le plaisir qu'il en attendait. Il demanda en entrant « Tu as donc invité quelqu'un ?» Elle répondit, sans se retourner, en continuant à arranger ses fleurs « Oui et non, c'est mon vieil ami, le comte de Vaudrec, qui a l'habitude de dîner ici tous les lundis et qui vient comme autrefois. » Georges murmura « Ah, très bien. » Il restait debout derrière elle, son bouquet à la main, avec une envie de le cacher, de le jeter. Il dit cependant « Tiens, je t'ai apporté des roses. » Elle se retourna brusquement, toute souriante, criant « Ah, que tu es gentil d'avoir pensé à ça !» Et elle lui tendit ses bras et ses lèvres, avec un élan de plaisir si vrai qu'il se sentit consolé. Elle prit les fleurs, les respira, et, avec une vivacité d'enfant ravi, les plaça dans le vase resté vide en face du premier. Puis elle murmura, en regardant les faits, « Que je suis contente! Voilà ma cheminée garnie maintenant. » Elle ajouta presque aussitôt, d'un air convaincu, « Tu sais, il est charmant, Vaudrec. Tu seras tout de suite intime avec lui. » Un coup de timbre annonça le comte. Il entra, tranquille, très à l'aise, comme chez lui. Après avoir baisé galamment les doigts de la jeune femme, il se tourna vers le mari et lui tendit la main avec cordialité en demandant « Ça va bien, mon cher Duroy ?» Il n'avait plus son air roide, son air gourmet de jadis, mais un air affable, révélant bien que la situation n'était plus la même. Le journaliste, surpris, tâcha de se montrer gentil pour répondre à ses avances. On eût cru, après 5 minutes, qu'ils se connaissaient et s'adoraient depuis 10 ans. Alors Madeleine, dont le visage était radieux, leur dit « Je vous laisse ensemble, j'ai besoin de jeter un coup d'œil à ma cuisine. » Et elle se sauva, suivie par le regard des 2 hommes. Quand elle revint, elle les trouva causant théâtre à propos d'une pièce nouvelle, et si complètement du même avis qu'une sorte d'amitié rapide s'éveillait dans leurs yeux, à la découverte de cette absolue parité d'idées. Le dîner fut charmant, tout intime et cordial, et le comte demeura fort tard dans la soirée,
tant il se sentait bien dans cette maison, dans ce joli nouveau ménage. Dès qu'il fut parti, Madeleine dit à son mari « N'est-ce pas qu'il est parfait? Il gagne du tout au tout à être connu. En voilà un bon ami, sûr, dévoué, fidèle. Ah, sans lui... » Elle n'acheva point sa pensée, et Georges répondit « Oui, je le trouve fort agréable. Je crois que nous nous entendrons très bien. » Mais elle reprit aussitôt « Tu ne sais pas, nous avons à travailler ce soir, avant de nous coucher. Je n'ai pas eu le temps de te parler de ça avant dîner, parce que Vaudrec est arrivé tout de suite. On m'a apporté des nouvelles graves, tantôt des nouvelles du Maroc. C'est Laroche-Mathieu, le député, le futur ministre, qui me les a données. Il faut que nous fassions un grand article, un article à sensation. J'ai des faits et des chiffres. Nous allons nous mettre à la besogne immédiatement. Tiens, prends la lampe. » Il la prit, et ils passèrent dans le cabinet de travail. Les mêmes livres s'alignaient dans la bibliothèque, qui portait maintenant sur son faîte les 3 vases achetés au Golfe-Juan par Forestier, la veille de son dernier jour. Sous la table, la chancelière du mort attendait les pieds de Duroy, qui s'empara, après s'être assis, du porte-plume d'ivoire, un peu mâché au bout par la dent de l'autre. Madeleine s'appuya à la cheminée et, ayant allumé une cigarette, elle raconta ses nouvelles, puis exposa ses idées et le plan de l'article qu'elle rêvait. Il l'écoutait avec attention, tout en griffonnant des notes, et quand elle eut fini, il souleva des objections, reprit la question, l'agrandit, développa à son tour non plus un plan d'article, mais un plan de campagne contre le ministère actuel. Cette attaque serait le début. Sa femme avait cessé de fumer, tant son intérêt s'éveillait, tant elle voyait large et loin, en suivant la pensée de Georges. Elle murmurait de temps en temps « Oui, oui, c'est très bon, c'est excellent, c'est très fort. » Et quand il eut achevé à son tour de parler, « Maintenant, écrivons, dit-elle. » Mais il avait toujours le début difficile, et il cherchait ses mots avec peine. Alors, elle vint doucement se pencher sur son épaule, et elle se mit à lui souffler ses phrases, tout bas, dans l'oreille. De temps en temps, elle hésitait et demandait « Est-ce bien ça que tu veux dire ?» Il répondait « Oui, parfaitement. » Elle avait des traits piquants, des traits venimeux de femme pour blesser le chef du conseil, et elle mêlait des railleries sur son visage à celles sur sa politique, d'une façon drôle qui faisait rire et saisissait en même temps par la justesse de l'observation. Duroy, parfois, ajoutait quelques lignes qui rendaient plus profonde et plus puissante la portée d'une attaque. Il savait en outre l'art des sous-entendus perfides qu'il avait appris en aiguisant des échos, et quand un fait donné pour certain par Madeleine lui paraissait douteux ou compromettant, il excellait à le faire deviner et à l'imposer à l'esprit avec plus de force que s'il l'eût affirmé. Quand leur article fut terminé, Georges le relut tout haut en le déclamant. Ils le jugèrent admirable d'un commun accord, et ils se souriaient, enchantés et surpris, comme s'ils venaient de se révéler l'un à l'autre. Ils se regardaient au fond des yeux, émus d'admiration et d'attendrissement, et ils s'embrassèrent avec élan, avec une ardeur d'amour communiquée de leurs esprits à leur corps. Duroy reprit la lampe. « Et maintenant, dodo » dit-il, avec un regard allumé. Elle répondit « Passez, mon maître, puisque vous éclairez la route. » Il passa, et elle le suivit dans leur chambre en lui chatouillant le cou du bout du doigt, entre le col et les cheveux, pour le faire aller plus vite, car il redoutait cette caresse. L'article parut sous la signature de Georges Duroy de Cantel et fit grand bruit. On s'en émut à la chambre.
Le père Walter en félicita l'auteur et le chargea de la rédaction politique de La Vie française. Les Échos revinrent à Boisrenard. Alors commença, dans le journal, une campagne habile et violente contre le ministère qui dirigeait les affaires. L'attaque, toujours à droite et nourrie de faits, tantôt ironiques, tantôt sérieuses, parfois plaisantes, parfois virulentes, frappait avec une sûreté et une continuité dont tout le monde s'étonnait. Les autres feuilles citaient sans cesse La Vie française, y coupaient des passages entiers, et les hommes du pouvoir s'informèrent si on ne pouvait pas bâillonner avec une préfecture cet ennemi inconnu et acharné. Duroy devenait célèbre dans les groupes politiques. Il sentait grandir son influence à la pression des poignées de main et à l'allure des coups de chapeau. Sa femme, d'ailleurs, l'emplissait de stupeur et d'admiration par l'ingéniosité de son esprit, l'habileté de ses informations et le nombre de ses connaissances. À tout moment, il trouvait dans son salon, en rentrant chez lui, un sénateur, un député, un magistrat, un général, qui traitait Madeleine en vieille amie, avec une familiarité sérieuse. Où avait-elle connu tous ces gens? Dans le monde, disait-elle, mais comment avait-elle su capter leur confiance et leur affection? Il ne le comprenait pas. Ça ferait une rude diplomate, pensait-il. Elle rentrait souvent en retard aux heures des repas, essoufflée, rouge, frémissante, et, avant même d'avoir ôté son voile, elle disait « J'en ai du nanan aujourd'hui. Figure-toi que le ministre de la Justice vient de nommer 2 magistrats qui ont fait partie des commissions mixtes. Nous allons lui flanquer un abattage dont il se souviendra. » Et on flanquait un abattage au ministre, et on lui en reflanquait un autre le lendemain, et un 3e le jour suivant. Le député Laroche-Mathieu, qui dînait rue Fontaine tous les mardis, après le comte de Vaudrec qui commençait la semaine, serrait vigoureusement les mains de la femme et du mari avec des démonstrations de joie excessives. Il ne cessait de répéter « Cristi, quelle campagne, si nous ne réussissons pas après ça !» Il espérait bien réussir, en effet, à décrocher le portefeuille des affaires étrangères qu'il visait depuis longtemps. C'était un de ces hommes politiques à plusieurs faces, sans conviction, sans grands moyens, sans audace et sans connaissance sérieuse. Avocat de province, joli homme de chef-lieu, gardant un équilibre de finaux entre tous les partis extrêmes, sorte de jésuite républicain et de champignon libéral, de nature douteuse, comme il en pousse par centaines sur le fumier populaire du suffrage universel. Son machiavélisme de village le faisait passer pour fort parmi ses collègues, parmi tous les déclassés et les avortés dont on fait des députés. Il était assez soigné, assez correct, assez familier, assez aimable pour réussir. Il avait des succès dans le monde, dans la société mêlée, trouble et peu fine des hauts fonctionnaires du moment. On disait partout de lui « Laroche sera ministre », et il pensait aussi, plus fermement que tous les autres, que Laroche serait ministre. Il était un des principaux actionnaires du journal du père Walter, son collègue et son associé en beaucoup d'affaires de finance. Duroy le soutenait avec confiance et avec des espérances confuses pour plus tard. Il ne faisait que continuer d'ailleurs l'œuvre commencée par Forestier, à qui Laroche-Mathieu avait promis la croix quand serait venu le jour du triomphe. La décoration irait sur la poitrine du nouveau mari de Madeleine. Voilà tout. Rien n'était changé, en somme. On sentait si bien que rien n'était changé que les confrères de Duroy lui montaient une scie dont il commençait à se fâcher. On ne l'appelait plus que Forestier. Aussitôt qu'il arrivait au journal, quelqu'un criait « Eh, dis donc, Forestier !» Il feignait de ne pas entendre et cherchait les lettres dans son casier. La voix reprenait avec plus de force « Hé, Forestier !» Quelques rires étouffés couraient.
comme Duroy gagnait le bureau du directeur, celui qui l'avait appelé l'arrêtait. « Oh, pardon, c'est à toi que je veux parler. C'est stupide, je te confonds toujours avec ce pauvre Charles. Cela tient à ce que tes articles ressemblent bigrement aux siens. Tout le monde s'y trompe. » Duroy ne répondait rien, mais il nageait, et une colère sourde naissait en lui contre le mort. Le père Walter lui-même avait déclaré, alors qu'on s'étonnait de similitudes flagrantes de tournure et d'inspiration entre les chroniques du nouveau rédacteur politique et celles de l'ancien, « Oui, c'est du Forestier, mais du Forestier plus nourri, plus nerveux, plus viril. » Une autre fois, Duroy, en ouvrant par hasard l'armoire au bilboquet, avait trouvé ceux de son prédécesseur, avec un crêpe autour du manche, et le sien, dont il se servait quand il s'exerçait, sous la direction de Saint-Potin, était orné d'une faveur rose. Tous avaient été rangés sur la même planche, par rang de taille, et une pancarte, pareille à celle des musées, portait écrit « Ancienne collection Forestier et compagnie. Forestier Duroy successeur, breveté SGDG. Articles inusables pouvant servir en toutes circonstances, même en voyage. » Il referma l'armoire avec calme, en prononçant assez haut pour être entendu « Il y a des imbéciles et des envieux partout. » Mais il était blessé dans son orgueil, blessé dans sa vanité, cette vanité et cet orgueil ombrageux d'écrivain, qui produisent cette susceptibilité nerveuse, toujours en éveil, égale chez le reporter et chez le poète génial. Ce mot, forestier, déchirait son oreille. Il avait peur de l'entendre et se sentait rougir en l'entendant. Il était pour lui, ce nom, une raillerie mordante, plus qu'une raillerie, presque une insulte. Il lui criait « C'est ta femme qui fait ta besogne, comme elle faisait celle de l'autre. Tu ne serais rien sans elle. » Il admettait parfaitement que Forestier n'eût rien été sans Madeleine, mais quant à lui, allons donc. Puis, rentré chez lui, l'obsession continuait. C'était la maison tout entière maintenant qui lui rappelait le mort, tout le mobilier, tous les bibelots, tout ce qu'il touchait. Il ne pensait guère à cela dans les premiers temps, mais la scie montée par ses confrères avait fait en son esprit une sorte de plaie qu'un tas de rien, inaperçu jusqu'ici, envenimait à présent. Il ne pouvait plus prendre un objet sans qu'il crût voir aussitôt la main de Charles posée dessus. Il ne regardait et ne maniait que des choses lui ayant servi autrefois, des choses qu'il avait achetées, aimées et possédées. Et Georges commençait à s'irriter même à la pensée des relations anciennes de son ami et de sa femme. Il s'étonnait parfois de cette révolte de son cœur, qu'il ne comprenait point, et se demandait « Comment diable se fait-il? Je ne suis pas jaloux des amis de Madeleine. Je ne m'inquiète jamais de ce qu'elle fait. Elle rentre et sort à son gré. Et le souvenir de cette brute de Charles me met en rage. » Il ajoutait mentalement « Au fond, ce n'était qu'un crétin. C'est sans doute ça qui me blesse. Je me fâche que Madeleine n'ait pu épouser un pareil sot. » Et sans cesse, il se répétait « Comment se fait-il que cette femme-là ait gobé un seul instant un semblable animal ?» Et sa rancune s'augmentait chaque jour par 1000 détails insignifiants qui le piquaient comme des coups d'aiguille par le rappel incessant de l'autre, venu d'un mot de Madeleine, d'un mot du domestique ou d'un mot de la femme de chambre. Un soir, Duroy, qui aimait les plats sucrés, demanda « Pourquoi n'avons-nous pas d'entremets? Tu n'en fais jamais servir. » La jeune femme répondit gaiement « C'est vrai, je n'y pense pas. Cela tient à ce que Charles les avait en horreur. » Et lui coupa la parole dans un mouvement d'impatience dont il ne fut pas maître. « Ah, tu sais, Charles commence à m'embêter. C'est toujours Charles par-ci, Charles par-là, Charles aimait ci, Charles aimait ça, puisque Charles est crevé, qu'on le laisse tranquille. » Madeleine regardait son mari avec stupeur.
sans rien comprendre à cette colère subite. Puis, comme elle était fine, elle devina un peu ce qui se passait en lui, ce travail lent de jalousie posthume, grandissant à chaque seconde par tout ce qui rappelait l'autre. Elle jugea cela puéril, peut-être, mais elle fut flattée et ne répondit rien. Il s'en voulut, lui, de cette irritation qu'il n'avait pu cacher. Or, comme il faisait ce soir-là, après dîner, un article pour le lendemain, il s'embarrassa dans la chancelière. Ne parvenant point à la retourner, il la rejeta d'un coup de pied et demanda en riant « Charles avait donc toujours froid aux pattes ?» Elle répondit, riant aussi « Oh, il vivait dans la terreur des rhumes, il n'avait pas la poitrine solide. » Duroy reprit avec férocité. Il l'a bien prouvé, d'ailleurs. Puis il ajouta avec galanterie « Heureusement pour moi !» Et il baisa la main de sa femme. Mais, en se couchant, toujours hanté par la même pensée, il demanda encore « Est-ce que Charles portait des bonnets de coton pour éviter les courants d'air dans les oreilles ?» Elle se prêta à la plaisanterie et répondit « Non, un madras, noué sur le front. » Georges haussa les épaules et prononça avec un mépris d'homme supérieur « Quel serein !» Dès lors, Charles devint pour lui un sujet d'entretien continuel. Il parlait de lui à tout propos, ne l'appelant plus que « ce pauvre Charles » d'un air de pitié infinie. Et, quand il revenait du journal, où il s'était entendu 2 ou 3 fois interpellé sous le nom de Forestier, il se vengeait en poursuivant le mort de railleries haineuses au fond de son tombeau. Il rappelait ses défauts, ses ridicules, ses petitesses, les énumérait avec complaisance, les développant et les grossissant, comme s'il eût voulu combattre dans le cœur de sa femme l'influence d'un rival redouté. Il répétait « Dis donc, Mad, te rappelles-tu le jour où ce cornichon de Forestier a prétendu nous prouver que les gros hommes étaient plus vigoureux que les maigres ?» Puis, il voulut savoir sur le défunt un tas de détails intimes et secrets que la jeune femme, mal à l'aise, refusait de dire. Mais il insistait, s'obstinait. « Allons, voyons, raconte-moi ça. Il devait être bien drôle dans ce moment-là. » Elle murmurait du bout des lèvres. « Voyons, laisse-le tranquille à la fin. » Il reprenait. « Non, dis-moi. » C'est vrai qu'il devait être gaudiche au lit, cet animal. Et il finissait toujours par conclure « Quelle brute c'était !» Un soir, vers la fin de juin, comme il fumait une cigarette à sa fenêtre, la grande chaleur de la soirée lui donna l'envie de faire une promenade. Il demanda « Ma petite Mad, veux-tu venir jusqu'au bois ?»« Mais oui, certainement. » Ils prirent un fiacre découvert, gagnèrent les Champs-Élysées, puis l'avenue du Bois de Boulogne. C'était une nuit sans vent, une de ces nuits d'étuve où l'air de Paris surchauffé entre dans la poitrine comme une vapeur de four. Une armée de fiacres menait sous les arbres tout un peuple d'amoureux. Ils allaient, ces fiacres, l'un derrière l'autre, sans cesse. Georges et Madeleine s'amusaient à regarder tous ces couples enlacés, passant dans ces voitures, la femme en robe claire et l'homme sombre. C'était un immense fleuve d'amants qui coulait vers le bois sous le ciel étoilé et brûlant. On n'entendait aucun bruit que le sourd roulement des roues sur la terre. Ils passaient, les 2 êtres de chaque fiacre, allongés sur les coussins, muets, serrés l'un contre l'autre, perdus dans l'hallucination du désir, frémissant dans l'attente de l'étreinte prochaine. L'ombre chaude semblait pleine de baisers. Une sensation de tendresse flottante, d'amour bestial épandu, alourdissait l'air, le rendait plus étouffant. Tous ces gens accouplés, grisés de la même pensée, de la même ardeur, faisaient courir une fièvre autour d'eux.
toutes ces voitures chargées d'amour, sur qui semblaient voltiger des caresses, jetaient sur leur passage une sorte de souffle sensuel, subtil et troublant. Georges et Madeleine se sentirent eux-mêmes gagnés par la contagion de la tendresse. Ils se prirent doucement la main, sans dire un mot, un peu oppressés par la pesanteur de l'atmosphère et par l'émotion qui les envahissait. Comme ils arrivaient au tournant qui suit les fortifications, ils s'embrassèrent, et elle balbutia, un peu confuse, « Nous sommes aussi gamins qu'en allant à Rouen. » Le grand courant des voitures s'était séparé à l'entrée des taillis. Dans le chemin des lacs que suivaient les jeunes gens, les fiacres s'espaçaient un peu, mais la nuit épaisse des arbres, l'air vivifié par les feuilles et par l'humidité des ruisselets qu'on entendait couler sous les branches, une sorte de fraîcheur du large espace nocturne tout paré d'astres, donnait au baiser des couples roulants un charme plus pénétrant et une ombre plus mystérieuse. Georges murmura « Oh, ma petite Mad !» en la serrant contre lui. Elle lui dit « Te rappelles-tu la forêt de chez toi ? Comme c'était sinistre ! Il me semblait qu'elle était pleine de bêtes affreuses et qu'elle n'avait pas de bout. Tandis qu'ici, c'est charmant. On sent des caresses dans le vent. Et je sais bien que Sèvres est de l'autre côté du bois. » Il répondit « Oh, dans la forêt de chez moi, il n'y avait pas autre chose que des cerfs, des renards, des chevreuils et des sangliers. Et par-ci par-là, une maison de forestier. » Ce mot, ce nom du mort sortit de sa bouche, le surprit, comme si quelqu'un le lui eût crié du fond d'un fourré, et il se tut brusquement, ressaisi par ce malaise étrange et persistant, par cette irritation jalouse, rongeuse, invincible, qui lui gâtait la vie depuis quelque temps. Au bout d'une minute, il demanda « Es-tu venu quelquefois ici, comme ça, le soir, avec Charles ?» Elle répondit « Mais oui, souvent. » Et tout à coup, il eut envie de retourner chez eux, une envie nerveuse qui lui serrait le cœur. Mais l'image de Forestier était rentrée en son esprit, le possédait, l'étreignait. Il ne pouvait plus penser qu'à lui, parler que de lui. Il demanda, avec un accent méchant, « Dis donc, Mad, quoi, mon ami? L'as-tu fait cocu, ce pauvre Charles ?» Elle murmura, dédaigneuse, « Que tu deviens bête avec ta rengaine. » Mais il ne lâchait pas son idée. « Voyons, ma petite Mad, sois bien franche, avoue-le. Tu l'as fait cocu, dis. Avoue que tu l'as fait cocu. » Elle se taisait, choquée, comme toutes les femmes le sont par ce mot. Il reprit, obstiné. « Sacristi, si quelqu'un en avait la tête, c'est bien lui, par exemple. Oh oui, c'est ça qui m'amuserait, de savoir que Forestier était cocu. Hein, quelle bonne binette de jobard !» Il sentit qu'elle souriait, à quelques souvenirs peut-être, et il insista. « Voyons, dis-le, qu'est-ce que ça fait? Ce serait bien drôle, au contraire, de m'avouer que tu l'as trompé, de m'avouer ça à moi. » Il frémissait, en effet, de l'espoir et de l'envie que Charles, l'odieux Charles, le mort détesté, le mort exécré, eût porté ce ridicule honteux. Et pourtant, une autre émotion, plus confuse, aiguillonnait son désir de savoir. Il répétait « Mad, ma petite Mad, je t'en prie, dis-le. En voilà un qui ne l'aurait pas volé. Tu aurais eu joliment tort de ne pas lui faire porter ça. Voyons, Mad, avoue. » Elle trouvait plaisante, maintenant, sans doute, cette insistance, car elle riait, par petits rires brefs, saccadés. Il avait mis ses lèvres tout près de l'oreille de sa femme. « Voyons, avoue-le. » Elle s'éloigna d'un mouvement sec et déclara brusquement « Mais tu es stupide. Est-ce qu'on répond à des questions pareilles ?»
Elle avait dit cela d'un ton si singulier qu'un frisson de froid courut dans les veines de son mari, et il demeura interdit, effaré, un peu essoufflé, comme s'il avait reçu une commotion morale. Le fiacre, maintenant, longeait le lac, où le ciel semblait avoir égrené ses étoiles. 2 cygnes vagues nageaient très lentement, à peine visibles dans l'ombre. Georges cria au cocher « Retournons !» et la voiture s'en revint, croisant les autres qui allaient au pas et dont les grosses lanternes brillaient comme des yeux dans la nuit du bois. Comme elle avait dit cela, d'une étrange façon, Duroy se demandait « Est-ce un aveu ?» Et cette presque certitude qu'elle avait trompé son premier mari l'affolait de colère à présent. Il avait envie de la battre, de l'étrangler, de lui arracher les cheveux. Oh, si elle lui eût répondu « Mais mon chéri, si j'avais dû le tromper, c'est avec toi que je l'aurais fait. » Comme il l'aurait embrassée, étreinte, adorée. Il demeurait immobile, les bras croisés, les yeux au ciel, l'esprit trop agité pour réfléchir encore. Il sentait seulement en lui fermenter cette rancune et grossir cette colère qui couve au cœur de tous les mâles devant les caprices du désir féminin. Il sentait pour la première fois cette angoisse confuse de l'époux qui soupçonne. Il était jaloux enfin, jaloux pour le mort, jaloux pour le comte de Forestier, jaloux d'une étrange et poignante façon, où entrait subitement de la haine contre Madeleine. Puisqu'elle avait trompé l'autre, comment pourrait-il avoir confiance en elle, lui? Puis, peu à peu, une espèce de calme se fit en son esprit, et se roidissant contre sa souffrance, il pensa « Toutes les femmes sont des filles, il faut s'en servir et ne rien leur donner de soi. » L'amertume de son cœur lui montait aux lèvres en paroles de mépris et de dégoût. Il ne les laissa point s'épandre, cependant. Il se répétait « Le monde est au fort, il faut être fort, il faut être au-dessus de tout. » La voiture allait plus vite, elle repassa les fortifications. Duroy regardait devant lui une clarté rougeâtre dans le ciel, pareille à une lueur de forge démesurée, et il entendait une rumeur confuse, immense, continue, faite de bruits innombrables et différents, une rumeur sourde, proche, lointaine, une vague et énorme palpitation de vie, le souffle de Paris respirant dans cette nuit d'été comme un colosse épuisé de fatigue. Georges songeait « Je serais bien bête de me faire de la bile. Chacun pour soi. La victoire est aux audacieux. Tout n'est que de l'égoïsme. L'égoïsme pour l'ambition et la fortune vaut mieux que l'égoïsme pour la femme et pour l'amour. » L'arc de triomphe de l'Étoile apparaissait debout à l'entrée de la ville sur ses 2 jambes monstrueuses, sorte de géant informe qui semblait prêt à se mettre en marche pour descendre la large avenue ouverte devant lui. Georges et Madeleine se retrouvaient là dans le défilé des voitures, ramenant au logis, au lit désiré, l'éternel couple silencieux et enlacé. Il semblait que l'humanité tout entière glissait à côté d'eux, grise de joie, de plaisir, de bonheur. La jeune femme, qui avait bien pressenti quelque chose de ce qui se passait en son mari, demanda de sa voix douce « À quoi songes-tu, mon ami? Depuis une demi-heure, tu n'as point prononcé une parole. » Il répondit en ricanant « Je songe à tous ces imbéciles qui s'embrassent, et je me dis que vraiment, on a autre chose à faire dans l'existence. » Elle murmura « Oui, mais c'est bon, quelquefois. »« C'est bon, quand on n'a rien de mieux. » La pensée de Georges allait toujours, dévêtant la vie de sa robe de poésie, dans une sorte de rage méchante.
Je serais bien bête de me gêner, de me priver de quoi que ce soit, de me troubler, de me tracasser, de me ronger l'âme, comme je le fais depuis quelque temps. » L'image de Forestier lui traversa l'esprit sans y faire naître aucune irritation. Il lui sembla qu'ils venaient de se réconcilier, qu'ils redevenaient amis. Il avait envie de lui crier « Bonsoir, vieux !» Madeleine, que ce silence gênait, demanda « Si nous allions prendre une glace chez Tortoni avant de rentrer ?» et la regarda de coin. Son fin profil blond lui apparut sous l'éclat vif d'une guirlande de gaz qui annonçait un café chantant. Il pensa « Elle est jolie. Et tant mieux. À bon chat, bon rat, ma camarade. Mais si on me reprend à me tourmenter pour toi, il fera chaud au pôle Nord. » Puis il répondit « Mais certainement, ma chérie. » Et, pour qu'elle ne devinât rien, il l'embrassa. Il sembla à la jeune femme que les lèvres de son mari étaient glacées. Il souriait cependant de son sourire ordinaire, en lui donnant la main pour descendre devant les marches du café. Chapitre 3. En entrant au journal, le lendemain, Duroy alla trouver Boisrenard. « Mon cher ami, dit-il, j'ai un service à te demander. On trouve drôle, depuis quelque temps, de m'appeler Forestier. Moi, je commence à trouver ça bête. Veux-tu avoir la complaisance de prévenir doucement les camarades que je giflerai le premier qui se permettra de nouveau cette plaisanterie? Ce sera à eux de réfléchir si cette blague-là vaut un coup d'épée. Je m'adresse à toi parce que tu es un homme calme, qui peut t'empêcher des extrémités fâcheuses, mais aussi parce que tu m'as servi de témoin dans mon affaire. » Boisrenard se chargea de la commission. Duroy sortit pour faire des courses, puis revint 1 heure plus tard. Personne ne l'appela Forestier. Comme il rentrait chez lui, il entendit des voix de femmes dans le salon. Il demanda « Qui est là ?» Le domestique répondit « Madame Walter et Madame de Marelle. » Un petit battement lui secoua le cœur. Puis il se dit « Tiens, voyons », et il ouvrit la porte. Clotilde était au coin de la cheminée, dans un rayon de jour venu de la fenêtre. Il sembla à Georges qu'elle pâlissait un peu en l'apercevant. Ayant d'abord salué Madame Walter et ses 2 filles, assises comme 2 sentinelles aux côtés de leur mère, il se tourna vers son ancienne maîtresse. Elle lui tendait la main, il la prit et la serra avec intention, comme pour dire « Je vous aime toujours ». Elle répondit à cette pression. Il demanda « Vous vous êtes bien portée pendant le siècle écoulé et depuis notre dernière rencontre ?» Elle répondit avec aisance « Mais oui, et vous, belle amie ?» Puis, se tournant vers Madeleine, elle ajouta « Tu permets que je l'appelle toujours belle amie ?»« Certainement, ma chère, je permets tout ce que tu voudras. » Une nuance d'ironie semblait cachée dans cette parole. Madame Walter parlait d'une fête qu'allait donner Jacques Rival dans son logis de garçon, un grand assaut d'armes où assisteraient des femmes du monde. Elle disait « Ce serait très intéressant, mais je suis désolée, nous n'avons personne pour nous y conduire. Mon mari devant s'absenter à ce moment-là. » Duroy s'offrit aussitôt, elle accepta. « Nous vous en serons très reconnaissantes, mes filles et moi. » Il regardait la plus jeune des demoiselles Walter et pensait « Elle n'est pas mal du tout, cette petite Suzanne, mais pas mal du tout. » Elle avait l'air d'une frêle poupée blonde, trop petite, mais fine, avec la taille mince, des hanches et de la poitrine, une figure de miniature, des yeux d'émail d'un bleu-gris dessinés au pinceau, qui semblaient nuancés par un peintre minutieux et fantaisiste, de la chair trop blanche, trop lisse, polie, unie, sans grain, sans teinte,
et des cheveux ébouriffés, frisés, une broussaille savante, légère, un nuage charmant, tout pareil en effet à la chevelure des jolies poupées de luxe qu'on voit passer dans les bras de gamines beaucoup moins hautes que leurs joujoux. La sœur aînée, Rose, était laide, plate, insignifiante, une de ces filles qu'on ne voit pas, à qui on ne parle pas, et dont on ne dit rien. La mère se leva et, se tournant vers Georges, « Ainsi, je compte sur vous jeudi prochain, à 2 heures. » Il répondit, « Comptez sur moi, madame. » Dès qu'elle fut partie, madame de Marelle se leva à son tour. « Au revoir, belle amie. » Ce fut elle alors qui lui serra la main, très fort, très longtemps, et il se sentit remué par cet aveu silencieux, repris d'un brusque béguin pour cette petite bourgeoise bohème et bonne enfant, qu'il aimait vraiment, peut-être. « J'irai la voir demain, » pensa-t-il. Dès qu'il fut seul en face de sa femme, Madeleine se mit à rire, d'un rire franc et gai, et, le regardant bien en face, « Tu sais que tu as inspiré une passion à Madame Walter ?» Il répondit incrédule, « Allons donc. »« Mais oui, je te l'affirme, elle m'a parlé de toi avec un enthousiasme fou. C'est si singulier de sa part. Elle voudrait trouver 2 maris comme toi pour ses filles. Heureusement qu'avec elle, ces choses-là sont sans importance. » Il ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire. « Comment sans importance ?» Elle répondit, avec une conviction de femme sûre de son jugement, « Oh, Madame Walter est une de celles dont on n'a jamais rien murmuré. Mais tu sais, là, jamais, jamais. Elle est inattaquable sous tous les rapports. Son mari, tu le connais comme moi. Mais elle, c'est autre chose. Elle a d'ailleurs assez souffert d'avoir épousé un juif. Mais elle lui est restée fidèle. C'est une honnête femme. » Duroy fut surpris. « Je la croyais juive aussi. Elle, pas du tout. Elle est dame patronnesse de toutes les bonnes œuvres de la Madeleine. Elle est même mariée religieusement. Je ne sais plus s'il y a eu un simulacre de baptême du patron ou bien si l'Église a fermé les yeux. » Georges murmura, « Ah, alors elle me gobe. » »« Positivement et complètement. Si tu n'étais pas engagé, je te conseillerais de demander la main de Suzanne, n'est-ce pas, plutôt que celle de Rose. » Il répondit, en frisant sa moustache, « Eh, la mère n'est pas encore piquée des vers. » Mais Madeleine s'impatienta. « Tu sais, mon petit, la mère, je te la souhaite, mais je n'ai pas peur. Ce n'est point à son âge qu'on commet sa première faute. Il faut s'y prendre plus tôt. » Georges songeait, « Si c'était vrai pourtant, que j'eusse pu épouser Suzanne. » Puis il haussa les épaules. « Bah, c'est fou. Est-ce que le père m'aurait jamais accepté ?» Il se promit toutefois d'observer désormais avec plus de soin les manières de Madame Walter à son égard, sans se demander d'ailleurs s'il en pourrait jamais tirer quelque avantage. Tout le soir, il fut tenté par des souvenirs de son amour avec Clotilde, des souvenirs tendres et sensuels en même temps. Il se rappelait ses drôleries, ses gentillesses, leurs escapades. Il se répétait à lui-même, « Elle est vraiment bien gentille. Oui, j'irai la voir demain. » Dès qu'il eut déjeuné, le lendemain, il se rendit en effet rue de Verneuil. La même bonne lui ouvrit la porte, et, familière à la façon des domestiques de petits bourgeois, elle demanda « Ça va bien, monsieur ?» Il répondit « Mais oui, mon enfant. » Et il entra dans le salon où une main maladroite faisait des gammes sur le piano. C'était Laurine. Il crut qu'elle allait lui sauter au cou. Elle se leva gravement, salua avec cérémonie, ainsi qu'aurait fait une grande personne, et se retira d'une façon digne. Elle avait une telle allure de femme outragée qu'il demeura surpris. Sa mère entra et lui prit et lui baisa les mains. « Combien j'ai pensé à vous, dit-il. »« Et moi, dit-elle. » Ils s'assirent, ils se souriaient,
les yeux dans les yeux, avec une envie de s'embrasser sur les lèvres. Ma chère petite Clo, je vous aime. Et moi aussi. Alors, tu ne m'en as pas trop voulu? Oui et non, ça m'a fait de la peine. Et puis, j'ai compris ta raison, et je me suis dit, bah, elle me reviendra un jour ou l'autre. Je n'osais pas revenir. Je me demandais comment je serais reçu. Je n'osais pas, mais j'en avais rudement envie. À propos, dis-moi donc ce qu'a Laurine. Elle m'a à peine dit bonjour, et elle est partie d'un air furieux. Je ne sais pas, mais on ne peut plus lui parler de toi depuis ton mariage. Je crois vraiment qu'elle est jalouse. Allons donc. Mais oui, mon cher. Elle ne t'appelle plus belle amie, elle te nomme Monsieur Forestier. Duroy rougit, puis, s'approchant de la jeune femme, « Donne ta bouche. » Elle la donna. « Où pourrons-nous nous revoir ?» dit-il. « Mais rue de Constantinople. » « Ah, l'appartement n'est donc pas loué ?»« Non, je l'ai gardé. » « Tu l'as gardé ?»« Oui, j'ai pensé que tu y reviendrais. » Une bouffée de joie orgueilleuse lui gonfla la poitrine. Elle l'aimait donc, celle-là, d'un amour vrai, constant, profond. Et il murmura « Je t'adore ». Puis il demanda « Ton mari va bien ?»« Oui, très bien. Il vient de passer un mois ici. Il est parti d'avant-hier. » Duroy ne put s'empêcher de rire. « Comme ça tombe !» Elle répondit naïvement « Ah oui, ça tombe bien. Mais il n'est pas gênant quand il est ici, tout de même, tu le sais. » « Ça, c'est vrai. C'est d'ailleurs un charmant homme. »« Et toi, dit-elle, comment prends-tu ta nouvelle vie ? » ?»« Ni bien ni mal. Ma femme est une camarade, une associée. Rien de plus, rien de plus. Quant au cœur, je comprends bien. Elle est gentille, pourtant. Oui, mais elle ne me trouble pas. » Il se rapprocha de Clotilde et murmura « Quand nous reverrons-nous ? Mais demain, si tu veux. »« Oui, demain, 2 heures. » 2 heures. Il se leva pour partir, puis il balbutia, un peu gêné. « Tu sais, j'entends reprendre seul l'appartement de la rue de Constantinople. Je le veux, et ne manquerait plus qu'il fût payé par toi. » Ce fut elle qui baisa ses mains, avec un mouvement d'adoration, en murmurant « Tu feras comme tu voudras. Il me suffit de l'avoir gardé pour nous y revoir. » Et Duroy s'en alla, l'âme pleine de satisfaction. Comme il passait devant la vitrine d'un photographe, le portrait d'une grande femme aux larges yeux lui rappela Madame Walter. « C'est égal, se dit-il, elle ne doit pas être mal encore. Comment se fait-il que je ne l'ai jamais remarquée ? J'ai envie de voir quelle tête elle me fera, je dis. » Il se frottait les mains tout en marchant avec une joie intime, la joie du succès sous toutes ses formes, la joie égoïste de l'homme adroit qui réussit, la joie subtile faite de vanité flattée et de sensualité contente que donne la tendresse des femmes. Le jeudi venu, il dit à Madeleine « Tu ne viens pas à cet assaut chez Rival ? » « Oh non, cela ne m'amuse guère, moi. J'irai à la Chambre des députés. » Et il alla chercher Madame Walter, en landau découvert, car il faisait un admirable temps. Il eut une surprise en la voyant, tant il la trouva belle et jeune. Elle était en toilette claire, dont le corsage un peu fendu laissait deviner, sous une dentelle blonde, le soulèvement gras des seins. Jamais elle ne lui avait paru si fraîche. Il la jugea vraiment désirable. Elle avait son air calme et comme il faut, une certaine allure de maman tranquille qui la faisait passer presque inaperçue aux yeux galants des hommes. Elle ne parlait guère d'ailleurs que pour dire des choses connues, convenues et modérées, ses idées étant sages, méthodiques, bien ordonnées, à l'abri de tous les excès. Sa fille, Suzanne, tout en rose,
semblait un watteau frais, verni, et sa sœur aînée paraissait être l'institutrice chargée de tenir compagnie à ce joli bibelot de fillette. Devant la porte de Rival, une file de voitures était rangée. Duroy offrit son bras à madame Walter, et ils entrèrent. L'assaut était donné au profit des orphelins du 6e arrondissement de Paris, sous le patronage de toutes les femmes des sénateurs et députés qui avaient des relations avec la vie française. Madame Walter avait promis de venir avec ses filles, en refusant le titre de dame patronnesse, parce qu'elle n'aidait de son nom que les œuvres entreprises par le clergé. Non pas qu'elle fût très dévote, mais son mariage avec un Israélite la forçait, croyait-elle, à une certaine tenue religieuse, et la fête organisée par le journaliste prenait une sorte de signification républicaine qui pouvait sembler anticléricale. On avait lu dans les journaux de toutes les nuances, depuis 3 semaines, « Notre éminent confrère, Jacques Rival, vient d'avoir l'idée aussi ingénieuse que généreuse d'organiser, au profit des orphelins du 6e arrondissement de Paris, un grand assaut dans sa jolie salle d'armes attenant à son appartement de garçon. Les invitations sont faites par mesdames Laloigne, Remontel, Rissolin, femmes des sénateurs de ce nom, et par mesdames Laroche-Mathieu, Percerolle, Firmin, femmes des députés bien connus. Une simple quête aura lieu pendant l'entracte de l'assaut, et le montant sera versé immédiatement entre les mains du maire du 6e arrondissement ou de son représentant. » C'était une réclame monstre que le journaliste adroit avait imaginée à son profit. Jacques Rival recevait les arrivants à l'entrée de son logis, où un buffet avait été installé, les frais devant être prélevés sur la recette. Puis il indiquait, d'un geste aimable, le petit escalier par où on descendait dans la cave, où il avait installé la salle d'armes et le tir, et il disait « Au-dessous, mesdames, au-dessous ! L'assaut a lieu en des appartements souterrains. » Il se précipita au-devant de la femme de son directeur, puis serrant la main de Duroy, « Bonjour, bel ami !» L'autre fut surpris. « Qui vous a dit que… » Rival lui coupa la parole. « Madame Walter, ici présente, qui trouve ce surnom très gentil. » Madame Walter rougit. « Oui, j'avoue que si je vous connaissais davantage, je ferais comme la petite Laurine. Je vous appellerai aussi belle amie. Ça vous va très bien. » Duroy riait. « Mais je vous en prie, madame, faites-le. » Elle avait baissé les yeux. « Non, nous ne sommes pas assez liés. » Il murmura. « Voulez-vous me laisser espérer que nous le deviendrons davantage ?»« Eh bien, nous verrons alors, » dit-elle. Il s'effaça à l'entrée de la descente étroite qu'éclairait un bec de gaz, et la brusque transition de la lumière du jour à cette clarté jaune avait quelque chose de lugubre. Une odeur de souterrain montait par cette échelle tournante, une senteur d'humidité chauffée, de murs moisis essuyés pour la circonstance, et aussi des souffles de bain-joint qui rappelaient les offices sacrés, et des émanations féminines de lubin, de verveine, d'iris, de violette. On entendait dans ce trou un grand bruit de voix, un frémissement de foule agitée. Toute la cave était illuminée avec des guirlandes de gaz et des lanternes vénitiennes cachées en des feuillages qui voilaient les murs de pierre salpêtrée. On ne voyait rien que des branchages. Le plafond était garni de fougères, le sol couvert de feuilles et de fleurs. On trouvait cela charmant, d'une imagination délicieuse. Dans le petit caveau du fond s'élevait une estrade pour les tireurs, entre 2 rangs de chaises pour les juges. Et dans toute la cave, les banquettes, alignées par 10, autant à droite qu'à gauche, pouvaient porter près de 200 personnes. On en avait invité 400. Devant l'estrade, des jeunes gens en costume d'assaut, minces, avec des membres longs, la taille cambrée, la moustache en croc, posaient déjà devant les spectateurs. On se les nommait, on désignait les maîtres et les amateurs, toutes les notabilités de l'escrime. Autour d'eux causaient des messieurs en redingote,
jeunes et vieux, qui avaient un air de famille avec les tireurs en tenue de combat. Ils cherchaient aussi à être vus, reconnus et nommés. C'étaient des princes de l'épée en civil, les experts en coups de bouton. Presque toutes les banquettes étaient couvertes de femmes qui faisaient un grand froissement d'étoffes remuées et un grand murmure de voix. Elles s'éventaient, comme au théâtre, car il faisait déjà une chaleur d'étuve dans cette grotte feuillue. Un farceur criait de temps en temps « Orgeat, limonade, bière !» Madame Walter et ses filles gagnèrent leur place réservée au premier rang. Duroy, les ayant installées, allait partir. Il murmura « Je suis obligé de vous quitter, les hommes ne peuvent accaparer les banquettes. » Mais Madame Walter répondit en hésitant « J'ai bien envie de vous garder tout de même. Vous me nommerez les tireurs? Tenez, si vous restiez debout au coin de ce banc, vous ne gêneriez personne. » Elle regardait de ses grands yeux doux. Elle insista « Voyons, restez avec nous, monsieur bel ami, nous avons besoin de vous. » Il répondit « J'obéirai. Avec plaisir, madame. » On entendait répéter de tous les côtés « C'est très drôle, cette cave, c'est très gentil. » Georges la connaissait bien, cette salle voûtée. Il se rappelait le matin qu'il y avait passé, la veille de son duel, tout seul, en face d'un petit carton blanc qui le regardait du fond du second caveau comme un œil énorme et redoutable. La voix de Jacques Rival résonna, venue de l'escalier. « On va commencer, mesdames !» Et 6 messieurs, très serrés en leurs vêtements pour faire saillir davantage le thorax, montèrent sur l'estrade et s'assirent sur les chaises destinées au jury. Leurs noms coururent. Le général de Reinaldi, président, un petit homme à grande moustache, le peintre Joséphin Roudet, un grand homme chauve à longue barbe, Mathéo Déhoujard, Simon Ramoncel, Pierre de Carvin, 3 jeunes hommes élégants, et Gaspard Merleron, un maître. 2 pancartes furent accrochées aux 2 côtés du caveau. Celle de droite portait « Monsieur Crève-Cœur » et celle de gauche « Monsieur Plumeau ». C'étaient 2 maîtres, 2 bons maîtres de second ordre. Ils apparurent, secs tous 2, avec un air militaire, des gestes un peu raides. Ayant fait le salut d'armes, avec des mouvements d'automates, ils commencèrent à s'attaquer, pareils dans leurs costumes de toile et de peau blanche, à 2 Pierrots soldats qui se seraient battus pour rire. De temps en temps, on entendait ce mot « touché » et les 6 messieurs du jury inclinaient la tête en avant d'un air connaisseur. Le public ne voyait rien que 2 marionnettes vivantes qui s'agitaient en tendant le bras. Il ne comprenait rien, mais il était content. Ces 2 bonshommes lui semblaient cependant peu gracieux et vaguement ridicules. On songeait aux lutteurs de bois qu'on vend au jour de l'an sur les boulevards. Les 2 premiers tireurs furent remplacés par messieurs Planton et Carapin, un maître civil et un maître militaire. Monsieur Planton était tout petit et monsieur Carapin très gros. On eût dit que le premier coup de fleuret dégonflerait ce ballon comme un éléphant de baudruche. On riait. Monsieur Planton sautait comme un singe. Monsieur Carapin ne remuait que son bras, le reste du corps se trouvant immobilisé par l'embonpoint. Et il se fendait toutes les 5 minutes avec une telle pesanteur et un tel effort en avant qu'il semblait prendre la résolution la plus énergique de sa vie. Il avait ensuite beaucoup de mal à se relever. Les connaisseurs déclarèrent son jeu très ferme et très serré, et le public, confiant, l'apprécia. Puis vinrent messieurs Porion et Lapalme, un maître et un amateur, qui se livrèrent à une gymnastique effrénée, courant l'un sur l'autre avec furie, forçant les juges à fuir en emportant leurs chaises, traversant et retraversant l'estrade d'un bout à l'autre, l'un avançant et l'autre reculant, par bonds vigoureux et comiques. Ils avaient de petits sauts en arrière qui faisaient rire les dames, et de grands élans en avant qui émotionnaient un peu cependant. Cet assaut au pas gymnastique fut caractérisé par un titi inconnu qui cria
Vous éreintez pas, c'est à l'heure. » L'assistance, froissée par ce manque de goût, fit « Chut !» Le jugement des experts circula. Les tireurs avaient montré beaucoup de vigueur et manquaient parfois d'à-propos. La première partie fut clôturée par une fort belle passe d'armes entre Jacques Rival et le fameux professeur belge Lebègue. Rival fut fort goûté des femmes. Il était vraiment beau garçon, bien fait, souple, agile, et plus gracieux que tous ceux qui l'avaient précédé. Il apportait dans sa façon de se tenir en garde et de se fendre une certaine élégance mondaine qui plaisait et faisait contraste avec la manière énergique mais commune de son adversaire. « On sent l'homme bien élevé, » disait-on. Il eut la belle, on l'applaudit, mais depuis quelques minutes, un bruit singulier, à l'étage au-dessus, inquiétait les spectateurs. C'était un grand piétinement, accompagné de rires bruyants. Les 200 invités qui n'avaient pu descendre dans la cave s'amusaient, sans doute, à leur façon. Dans le petit escalier tournant, une 50aine d'hommes étaient tassés. La chaleur devenait terrible en bas. On criait « De l'air ! À boire !» Le même farceur glapissait sur un ton aigu qui dominait le murmure des conversations. « Orgeat, limonade, bière !» Rival apparut très rouge, ayant gardé son costume d'assaut. « Je vais faire apporter des rafraîchissements, » dit-il, et il courut vers l'escalier. Mais toute communication était coupée avec le rez-de-chaussée. Il eût été aussi facile de percer le plafond que de traverser la muraille humaine entassée sur les marches. Rival criait « Faites passer des glaces pour les dames !» 50 voix répétaient « Des glaces !» Un plateau apparut enfin, mais il ne portait que des verres vides, les rafraîchissements ayant été cueillis en route. Une forte voix hurla « On étouffe là-dedans! Finissons vite et allons-nous-en !» Une autre voix lança « La quête !» Et tout le public, haletant, mais gai tout de même, répéta « La quête! La quête! La quête !» Alors, 6 dames se mirent à circuler entre les banquettes, et on entendit un petit bruit d'argent tombant dans les bourses. Duroy nommait les hommes célèbres à Madame Walter. C'étaient des mondains, des journalistes, ceux des grands journaux, des vieux journaux, qui regardaient de haut la vie française avec une certaine réserve née de leur expérience. Ils en avaient tant vu mourir de ces feuilles politico-financières, filles d'une combinaison louche et écrasées par la chute d'un ministère. On apercevait aussi là des peintres et des sculpteurs, qui sont en général hommes de sport, un poète académicien qu'on montrait, 2 musiciens et beaucoup de nobles étrangers, dont Duroy faisait suivre le nom de la syllabe « rast », ce qui signifiait « rastaquouère », pour imiter, disait-il, les Anglais qui mettent « Esquire » sur leur carte. Quelqu'un cria « Bonjour, cher ami !» C'était le comte de Vaudrec. S'étant excusé auprès des dames, Duroy alla lui serrer la main. Il déclara en revenant « Il est charmant, Vaudrec. Comme on sent la race chez lui !» Madame Walter ne répondit rien. Elle était un peu fatiguée et sa poitrine se soulevait avec effort à chaque souffle de ses poumons, ce qui attirait l'œil de Duroy. Et de temps en temps, il rencontrait le regard de la patronne, un regard trouble, hésitant, qui se posait sur lui et fuyait tout de suite. Et il se disait « Tiens, 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 est-ce que je l'aurais levée aussi, celle-là ?» Les quêteuses passèrent. Leur bourse était pleine d'argent et d'or, et une nouvelle pancarte fut accrochée sur l'estrade annonçant « Grande surprise !» Les membres du jury remontèrent à leur place. On attendit. 2 femmes parurent, un fleuret à la main, en costume de salle, vêtues d'un maillot sombre, d'un très court jupon tombant à la moitié des cuisses et d'un plastron si gonflé sur la poitrine qu'il les forçait à porter haut la tête. Elles étaient jolies et jeunes. Elles souriaient en saluant l'assistance. On les acclama longtemps.
et elles se mirent en garde au milieu d'une rumeur galante et de plaisanteries chuchotées. Un sourire aimable s'était fixé sur les lèvres des juges, qui approuvaient les coups par un petit bravo. Le public appréciait beaucoup cet assaut et le témoignait aux deux combattantes, qui allumaient des désirs chez les hommes et réveillaient chez les femmes le goût naturel du public parisien pour les gentillesses un peu polissonnes, pour les élégances du genre canaille, pour le faux joli et les faux gracieux, les chanteuses de café-concert et les couplets d'opérette. Chaque fois qu'une des tireuses se fendait, un frisson de joie courait dans le public. Celle qui tournait le dos à la salle, un dos bien replet, faisait s'ouvrir les bouches et s'arrondir les yeux, et ce n'était pas le jeu de son poignet qu'on regardait le plus. On les applaudit avec frénésie. Un assaut de sabre suivit, mais personne ne le regarda, car toute l'attention fut captivée par ce qui se passait au-dessus. Pendant quelques minutes, on avait écouté un grand bruit de meubles remués, traînés sur le parquet, comme si on déménageait l'appartement. Puis tout à coup, le son d'un piano traversa le plafond, et on entendit distinctement un bruit rythmé de pieds sautant en cadence. Les gens d'en haut s'offraient un bal pour se dédommager de ne rien voir. Un grand rire s'éleva d'abord dans le public de la salle d'armes, puis, le désir de danser s'éveillant chez les femmes, elles cessèrent de s'occuper de ce qui se passait sur l'estrade et se mirent à parler tout haut. On trouvait drôle cette idée de bal organisé par les retardataires. Ils ne devaient pas s'embêter, ceux-là. On aurait bien voulu être au-dessus. Mais deux nouveaux combattants s'étaient salués, et ils tombèrent en garde avec tant d'autorité que tous les regards suivaient leurs mouvements. Ils se fendaient et se relevaient avec une grâce élastique, avec une vigueur mesurée, avec une telle sûreté de force, une telle sobriété de geste, une telle correction d'allure, une telle mesure dans le jeu, que la foule ignorante fut surprise et charmée. Leur promptitude calme, leur sage souplesse, leurs mouvements rapides, si calculés qu'ils semblaient lents, attiraient et captivaient l'œil par la seule puissance de la perfection. Le public sentit qu'il voyait là une chose belle et rare, que deux grands artistes dans leur métier lui montraient ce qu'on pouvait voir de mieux, tout ce qu'il était possible à 2 mètres de déployer d'habileté, de ruse, de science raisonnée et d'adresse physique. Personne ne parlait plus, tant on les regardait. Puis, quand ils se furent serrés la main, après le dernier coup de bouton, des cris éclatèrent, des hurrahs, on trépignait, on hurlait. Tout le monde connaissait leurs noms, c'étaient Sergent et Ravignac. Les esprits exaltés devenaient querelleurs. Les hommes regardaient leurs voisins avec des envies de dispute. On se serait provoqué pour un sourire. Ceux qui n'avaient jamais tenu un fleuret en leurs mains esquissaient avec leurs cannes des attaques et des parades. Mais peu à peu, la foule remontait par le petit escalier. On allait boire, enfin. Ce fut une indignation quand on constata que les gens du bal avaient dévalisé le buffet, puis s'en étaient allés en déclarant qu'il était malhonnête de déranger 200 personnes pour ne leur rien montrer. Il ne restait pas un gâteau, pas une goutte de champagne, de sirop ou de bière, pas un bonbon, pas un fruit, rien, rien de rien. Ils avaient saccagé, ravagé, nettoyé tout. On se faisait raconter les détails par les servants qui prenaient des visages tristes en cachant leur envie de rire. Les dames étaient plus enragées que les hommes, affirmait-il, et avaient mangé et bu à s'en rendre malades. On aurait cru entendre le récit des survivants après le pillage et le sac d'une ville pendant l'invasion. Il fallut donc s'en aller. Des messieurs regrettaient les 20 francs donnés à la quête. Ils s'indignaient que ceux d'en haut eussent ripaillé sans rien payer. Les dames patronesses avaient recueilli plus de 3000 francs. Il resta, tout frais payé, 220 francs pour les orphelins du 6e arrondissement. Duroy, escortant la famille Walter, attendait son landau.
En reconduisant la patronne, comme il se trouvait assis en face d'elle, il rencontra encore une fois son œil caressant et fuyant, qui semblait troublé. Il pensait « Bigre, je crois qu'elle mord !» Et il souriait en reconnaissant qu'il avait vraiment de la chance auprès des femmes, car Madame de Marelle, depuis le recommencement de leur tendresse, paraissait l'aimer avec frénésie. Il rentra chez lui d'un pied joyeux. Madeleine l'attendait dans le salon. « J'ai des nouvelles, dit-elle. L'affaire du Maroc se complique. La France pourrait bien y envoyer une expédition d'ici quelques mois. Dans tous les cas, on va se servir de ça pour renverser le ministère, et Laroche profitera de l'occasion pour attraper les affaires étrangères. » Duroy, pour taquiner sa femme, feignit de n'en rien croire. On ne serait pas assez fou pour recommencer la bêtise de Tunis. Mais elle haussait les épaules avec impatience. « Je te dis que si, je te dis que si. Tu ne comprends donc pas que c'est une grosse question d'argent pour eux. Aujourd'hui, mon cher, dans les combinaisons politiques, il ne faut pas dire « chercher la femme », mais « chercher l'affaire ». Il murmura « bof » avec un air de mépris, pour l'exciter. Elle s'irritait. « Tiens, tu es aussi naïf que Forestier. » Elle voulait le blesser et s'attendait à une colère, mais il sourit et répondit « Que ce cocu de Forestier ?» Elle demeura saisie et murmura « Oh, Georges !» Il avait l'air insolent et railleur, et il reprit « Eh bien quoi, me l'as-tu pas avoué l'autre soir que Forestier était cocu ?» Et il ajouta « Pauvre diable !» sur un ton de pitié profonde. Madeleine lui tourna le dos, dédaignant de répondre. Puis, après une minute de silence, elle reprit « Nous aurons du monde mardi. Madame Laroche-Mathieu viendra dîner avec la comtesse de Percemur. Veux-tu inviter Rival et Norbert de Varenne? J'irai demain chez mesdames Walter et de Marelle. Peut-être aussi aurons-nous madame Rissolin ?» Depuis quelque temps, elle se faisait des relations, usant de l'influence politique de son mari pour attirer chez elle, de gré ou de force, les femmes des sénateurs et des députés qui avaient besoin de l'appui de la vie française. Duroy répondit « Très bien, je me charge de Rival et de Norbert. » Il était content, et il se frottait les mains, car il avait trouvé une bonne scie pour embêter sa femme et satisfaire l'obscure rancune, la confuse et mordante jalousie née en lui depuis leur promenade au bois. Il ne parlerait plus de Forestier sans le qualifier de cocu. Il sentait bien que cela finirait par rendre Madeleine enragée. Et 10 fois pendant la soirée, il trouva moyen de prononcer avec une bonhomie ironique le nom de ce cocu de Forestier. Il n'en voulait plus au mort, il le vengeait. Sa femme feignait de ne pas entendre et demeurait en face de lui, souriante et indifférente. Le lendemain, comme elle devait aller adresser son invitation à madame Walter, il voulut la devancer pour trouver seule la patronne et voir si vraiment elle en tenait pour lui. Cela l'amusait et le flattait. Et puis, pourquoi pas, si c'était possible. Il se présenta à boulevard Malesherbes dès 2 heures. On le fit entrer dans le salon, il attendit. Madame Walter parut, la main tendue avec un empressement heureux. « Quel bon vent vous amène ?»« Aucun bon vent, mais un désir de vous voir. Une force m'a poussé chez vous, je ne sais pourquoi. Je n'ai rien à vous dire. Je suis venu, me voilà. Me pardonnez-vous cette visite matinale et la franchise de l'explication ?» Il disait cela d'un ton galant et badin, avec un sourire sur les lèvres et un accent sérieux dans la voix. Elle restait étonnée, un peu rouge, balbutiant. « Mais vraiment, je ne comprends pas. Vous me surprenez ?» Il ajouta « C'est une déclaration sur un air gai pour ne pas vous effrayer. » Ils s'étaient assis l'un près de l'autre. Elle prit la chose de façon plaisante. « Alors, c'est une déclaration
Sérieuse? Mais oui, voici longtemps que je voulais vous la faire, très longtemps même, et puis je n'osais pas. On vous dit si sévère, si rigide. » Elle avait retrouvé son assurance. Elle répondit « Pourquoi avez-vous choisi aujourd'hui ?»« Je ne sais pas. » Puis il baissa la voix. « Ou plutôt, c'est parce que je ne pense qu'à vous depuis hier. » Elle balbutia, pâlit tout à coup. « Voyons, assez d'enfantillage, et parlons d'autre chose. » Mais il était tombé à ses genoux si brusquement qu'elle eut peur. Elle voulut se lever. Il la tenait assise de force, de ses 2 bras enlacés à la taille, et il répétait d'une voix passionnée. « Oui, c'est vrai que je vous aime, follement, depuis longtemps. Ne me répondez pas. Que voulez-vous? Je suis fou, je vous aime. Oh, si vous saviez comme je vous aime. » Elle suffoquait, haletait, essayait de parler et ne pouvait prononcer un mot. Elle le repoussait de ses 2 mains, l'ayant saisi aux cheveux pour empêcher l'approche de cette bouche qu'elle sentait venir vers la sienne. Et elle tournait la tête de droite à gauche et de gauche à droite, d'un mouvement rapide, en fermant les yeux pour ne plus le voir. Il la touchait à travers sa robe, la maniait, la palpait, et elle défaillait sous cette caresse brutale et forte. Il se releva brusquement et voulut l'étreindre, mais, libre une seconde, elle s'était échappée, en se rejetant en arrière, et elle fuyait maintenant de fauteuil en fauteuil. Il jugea ridicule cette poursuite, et il se laissa tomber sur une chaise, la figure dans ses mains, en feignant des sanglots convulsifs. Puis il se redressa, cria « Adieu, adieu !» et il s'enfuit. Il reprit tranquillement sa canne dans le vestibule et gagna la rue en se disant « Cristi, je crois que ça y est !» Et il passa au télégraphe pour envoyer un petit bleu à Clotilde, lui donnant rendez-vous le lendemain. En rentrant chez lui à l'heure ordinaire, il dit à sa femme « Eh bien, as-tu tout ton monde pour ton dîner ?» Elle répondit « Oui. Il n'y a que Madame Walter qui n'est pas sûre d'être libre. Elle hésite. Elle m'a parlé de je ne sais quoi, d'engagement, de conscience. Enfin, elle m'a eu l'air très drôle. N'importe. J'espère qu'elle viendra tout de même. » Il haussa les épaules. « Eh, parbleu, oui, elle viendra. » Il n'en était pas certain, cependant, et il demeura inquiet jusqu'au jour du dîner. Le matin même, Madeleine reçut un petit mot de la patronne. « Je me suis rendue libre à grand-peine, et je serai des vôtres, mais mon mari ne pourra pas m'accompagner. » Duroy pensa. « J'ai rudement bien fait de n'y pas retourner. La voilà calmée. Attention. » Il attendit cependant son entrée avec un peu d'inquiétude. Elle parut très calme, un peu froide, un peu hautaine. Il se fit très humble, très discret et soumis. Mesdames Laroche-Mathieu et Rissolin accompagnaient leur mari. La vicomtesse de Percemur parla du grand monde. Madame de Marelle était ravissante, dans une toilette d'une fantaisie singulière, jaune et noire, un costume espagnol qui moulait bien sa jolie taille, sa poitrine et ses bras potelés, et rendait énergique sa petite tête d'oiseau. Duroy avait pris à sa droite Madame Walter, et il ne lui parla durant le dîner que de choses sérieuses, avec un respect exagéré. De temps en temps, il regardait Clotilde. « Elle est vraiment plus jolie et plus fraîche, » pensait-il. Puis ses yeux revenaient vers sa femme, qu'il ne trouvait pas mal non plus, bien qu'il eût gardé contre elle une colère rentrée, tenace et méchante. Mais la patronne l'excitait par la difficulté de la conquête et par cette nouveauté toujours désirée des hommes. Elle voulut rentrer de bonne heure. « Je vous accompagnerai, » dit-il. Elle refusa. Il insistait. « Pourquoi ne voulez-vous pas? Vous allez me blesser vivement. Ne me laissez pas croire que vous ne m'avez point pardonné.
Vous voyez comme je suis calme. » Elle répondit, « Vous ne pouvez pas abandonner ainsi vos invités. » Il sourit, « Bof, je serai 20 minutes absent, on ne s'en apercevra même pas. Si vous me refusez, vous me froisserez jusqu'au cœur. » Elle murmura, « Eh bien, j'accepte. » Mais dès qu'ils furent dans la voiture, il lui saisit la main et la baisant avec passion. « Je vous aime, laissez-moi vous le dire. Je ne vous toucherai pas, je veux seulement vous répéter que je vous aime. » Elle balbutiait. « Oh, après ce que vous m'avez promis, c'est mal, c'est mal. » Il parut faire un grand effort, puis il reprit d'une voix contenue. « Tenez, vous voyez comme je me maîtrise. Et pourtant... Mais laissez-moi vous dire seulement ceci, je vous aime, et vous le répétez tous les jours. Oui, laissez-moi aller chez vous m'agenouiller 5 minutes à vos pieds pour prononcer ces 3 mots en regardant votre visage adoré. » Elle lui avait abandonné sa main, et elle répondit en haletant. « Non, je ne peux pas, je ne veux pas. Songez à ce qu'on dirait, à mes domestiques, à mes filles. Non, non, c'est impossible. » Il reprit, « Je ne peux plus vivre sans vous voir, que ce soit chez vous ou ailleurs. Il faut que je vous voie, ne fût-ce qu'1 minute tous les jours, que je touche votre main, que je respire l'air soulevé par votre robe, que je contemple la ligne de votre corps et vos beaux grands yeux qui m'affolent. » Elle écoutait, frémissante, cette banale musique d'amour, et elle bégayait. « Non, non, c'est impossible, taisez-vous !» Il lui parlait tout bas, dans l'oreille, comprenant qu'il fallait la prendre peu à peu, celle-là, cette femme simple, qu'il fallait la décider à lui donner des rendez-vous, où elle voudrait d'abord, où il voudrait ensuite. « Écoutez, il le faut. Je vous verrai, je vous attendrai devant votre porte, comme un pauvre. Si vous ne descendez pas, je monterai chez vous. Mais je vous verrai, demain. » Elle répétait. « Non, non, ne venez pas, je ne vous recevrai point. Songez à mes filles. Alors dites-moi où je vous rencontrerai. Dans la rue, n'importe où, à l'heure que vous voudrez. Pourvu que je vous voie, je vous saluerai, je vous dirai « Je vous aime » et je m'en irai. » Elle hésitait, éperdue, et comme le coupé passait la porte de son hôtel, elle murmura très vite. « Eh bien, j'entrerai à la Trinité demain à 3h30. » Puis, étant descendue, elle cria à son cocher. « Reconduisez Monsieur Duroy chez lui. » Comme il rentrait, sa femme lui demanda. « Où étais-tu donc passé ?» Il répondit, à voix basse. « J'ai été jusqu'au télégraphe pour une dépêche pressée. » Madame de Marelle s'approchait. « Vous me reconduisez, belle amie. Vous savez que je ne viens dîner si loin qu'à cette condition. » Puis, se tournant vers Madeleine, « Tu n'es pas jalouse ?» Madame Duroy répondit lentement, « Non, pas trop. » Les convives s'en allaient. Madame Laroche-Mathieu avait l'air d'une petite bonne de province. C'était la fille d'un notaire, épousée par Laroche, qui n'était alors que médiocre avocat. Madame Rissolin, vieille et prétentieuse, donnait l'idée d'une ancienne sage-femme dont l'éducation se serait faite dans les cabinets de lecture. La vicomtesse de Percemur les regardait de haut. Sa patte blanche touchait avec répugnance ses mains communes. Clotilde, enveloppée de dentelle, dit à Madeleine, en franchissant la porte de l'escalier, « C'était parfait, ton dîner. Tu auras dans quelque temps le premier salon politique de Paris. » Dès qu'elle fut seule avec Georges, elle le serra dans ses bras. « Oh, mon chéri bel ami, je t'aime tous les jours davantage. » Le fiacre qui les portait roulait comme un navire. « Ça ne vaut point notre chambre, dit-elle. » Il répondit « Oh non !» Mais il pensait à Madame Walter.
Chapitre 4. La place de la Trinité était presque déserte, sous un éclatant soleil de juillet. Une chaleur pesante écrasait Paris, comme si l'air de là-haut, alourdi, brûlé, était retombé sur la ville, de l'air épais et cuisant qui faisait mal dans la poitrine. Les chutes d'eau devant l'église tombaient mollement. Elles semblaient fatiguées de couler, lasses et molles aussi, et le liquide du bassin où flottaient des feuilles et des bouts de papier avait l'air un peu verdâtre, épais et glauque. Un chien, ayant sauté par-dessus le rebord de pierre, se baignait dans ces tondes douteuses. Quelques personnes, assises sur les bancs du petit jardin rond qui contourne le portail, regardaient cette bête avec envie. Duroy tira sa montre. Il n'était encore que 3 heures. Il avait 30 minutes d'avance. Il riait en pensant à ce rendez-vous. « Les églises lui sont bonnes à tous les usages, » se disait-il. « Elles la consolent d'avoir épousé un juif, lui donnent une attitude de protestation dans le monde politique, une allure comme il faut dans le monde distingué et un abri pour ses rencontres galantes. » Ce que c'est que l'habitude de se servir de la religion comme on se sert d'un en tout cas. S'il fait beau, c'est une canne. S'il fait du soleil, c'est une ombrelle. S'il pleut, c'est un parapluie. Et si on ne sort pas, on le laisse dans l'antichambre. Et elles sont des centaines comme ça, qui se fichent du bon Dieu comme d'une guigne, mais qui ne veulent pas qu'on en dise du mal, et qui le prennent à l'occasion pour entremetteurs. Si on leur proposait d'entrer dans un hôtel meublé, elles trouveraient cela une infamie, et il leur semble tout simple de filer l'amour au pied des autels. Il marchait lentement le long du bassin, puis il regarda l'heure de nouveau à l'horloge du clocher, qui avançait de 2 minutes sur sa montre. Elle indiquait 3h05. Il jugea qu'il serait encore mieux dedans, et il entra. Une fraîcheur de cave le saisit. Il l'aspira avec bonheur, puis il fit le tour de la nef pour bien connaître l'endroit. Une autre marche régulière, interrompue parfois, puis recommençant, répondait, au fond du vaste monument, au bruit de ses pieds qui montaient sonores sous la haute voûte. La curiosité lui vint de connaître ce promeneur. Il le chercha. C'était un gros monsieur chauve qui allait, le nez en l'air, le chapeau derrière le dos. De place en place, une vieille femme agenouillée priait, la figure dans ses mains. Une sensation de solitude, de désert, de repos saisissait l'esprit. La lumière, nuancée par les vitraux, était douce aux yeux. Duroy trouva qu'il faisait rudement bon là-dedans. Il revint près de la porte et regarda de nouveau sa montre. Il n'était encore que 3h15. Il s'assit à l'entrée de l'allée principale, en regrettant qu'on ne pût pas fumer une cigarette. On entendait toujours, au bout de l'église, près du chœur, la promenade lente du gros monsieur. Quelqu'un entra. Georges se retourna brusquement. C'était une femme du peuple, en jupe de laine, une pauvre femme, qui tomba à genoux près de la première chaise et resta immobile, les doigts croisés, le regard au ciel, l'âme envolée dans la prière. Duroy la regardait avec intérêt, se demandant quel chagrin, quelle douleur, quel désespoir pouvait broyer ce cœur infime. Elle crevait de misère, c'était visible. Elle avait peut-être encore un mari qui la tuait de coups, ou bien un enfant mourant. Il murmurait mentalement « Les pauvres êtres, y en a-t-il qui souffrent pourtant ?» Et une colère lui vint contre l'impitoyable nature. Puis il réfléchit que ces gueux croyaient au moins qu'on s'occupait d'eux, là-haut, et que leur état civil se trouvait inscrit sur les registres du ciel avec la balance de la dette et de l'avoir. Là-haut, où donc? Et Duroy, que le silence de l'église poussait au vaste rêve, jugeant d'une pensée la création,
prononça du bout des lèvres « Comme c'est bête, tout ça !» Un bruit de robe le fit tressaillir. C'était elle. Il se leva, s'avança vivement. Elle ne lui tendit pas la main et murmura à voix basse « Je n'ai que peu d'instants, il faut que je rentre. Mettez-vous à genoux près de moi pour qu'on ne nous remarque pas. » Et elle s'avança dans la grande nef, cherchant un endroit convenable et sûr, en femme qui connaît bien la maison. Sa figure était cachée par un voile épais et elle marchait à pas sourds qu'on entendait à peine. Quand elle fut arrivée près du chœur, elle se retourna et marmotta de ce ton toujours mystérieux qu'on garde dans les églises. « Les bas-côtés vaudront mieux. On est trop en vue par ici. » Elle salua le tabernacle du maître-autel, d'une grande inclinaison de tête, renforcée d'une légère révérence, et elle tourna à droite, revint un peu vers l'entrée, puis, prenant une résolution, elle s'empara d'un prie-dieu et s'agenouilla. Georges prit possession du prie-dieu voisin, et, dès qu'ils furent immobiles, dans l'attitude de l'oraison, « Merci, merci, dit-il, je vous adore. Je voudrais vous le dire toujours, vous raconter comment j'ai commencé à vous aimer, comment j'ai été séduit la première fois que je vous ai vu. Me permettrez-vous un jour de vider mon cœur, de vous exprimer tout cela ?» Elle l'écoutait dans une attitude de méditation profonde, comme si elle n'eût rien entendu. Elle répondit entre ses doigts « Je suis folle de vous laisser me parler ainsi, folle d'être venue, folle de faire ce que je fais, de vous laisser croire que cette aventure peut avoir une suite. Oubliez cela, il le faut, et ne m'en reparlez jamais. » Elle attendit. Il cherchait une réponse, des mots décisifs, passionnés, mais, ne pouvant joindre le geste aux paroles, son action se trouvait paralysée. Il reprit « Je n'attends rien, je n'espère rien. Je vous aime. Quoi que vous fassiez, je vous le répéterai si souvent, avec tant de force et d'ardeur, que vous finirez bien par le comprendre. Je veux faire pénétrer en vous ma tendresse, vous la verser dans l'âme, mot par mot, heure par heure, jour par jour, de sorte qu'enfin elle vous imprègne comme une liqueur tombée goutte à goutte, qu'elle vous adoucisse, vous amollisse et vous force plus tard à me répondre « Moi aussi, je vous aime. » Il sentait trembler son épaule contre lui et sa gorge palpiter, et elle balbutia très vite « Moi aussi, je vous aime. » Il eut un sursaut, comme si un grand coup lui fût tombé sur la tête, et il soupira « Oh, mon Dieu !» Elle reprit d'une voix haletante « Est-ce que je devrais vous dire cela? Je me sens coupable et méprisable, moi qui ai 2 filles. Mais je ne peux pas, je ne peux pas, je n'aurais pas cru, je n'aurais jamais pensé, c'est plus fort que moi. Écoutez, écoutez, je n'ai jamais aimé que vous, je vous le jure, et je vous aime depuis 1 an, en secret, dans le secret de mon cœur. Oh, j'ai souffert, allez, et lutté. Je ne peux plus, je vous aime. » Elle pleurait, dans ses doigts croisés sur son visage, et tout son corps frémissait, secoué par la violence de son émotion. Georges murmura « Donnez-moi votre main, que je la touche, que je la presse. » Elle ôta lentement sa main de sa figure. Il vit sa joue toute mouillée, et une goutte d'eau prête à tomber encore au bord des cils. Il avait pris cette main, il la serrait. « Oh, comme je voudrais boire vos larmes !» Elle dit, d'une voix basse et brisée, qui ressemblait à un gémissement, « N'abusez pas de moi, je me suis perdu. » Il eut envie de sourire. Comment aurait-il abusé d'elle en ce lieu? Il posa sur son cœur la main qu'il tenait en demandant « Le sentez-vous battre ?» car il était à bout de phrases passionnées. Mais, depuis quelques instants, le pas régulier du promeneur se rapprochait. Il avait fait le tour des hôtels et il redescendait, pour la 2e fois au moins,
par la petite nef de droite, quand madame Walter l'entendit tout près du pilier qui la cachait. Elle arracha ses doigts de l'étreinte de Georges et, de nouveau, se couvrit la figure. Et ils restèrent tous deux immobiles, agenouillés comme s'ils eussent adressé ensemble au ciel des supplications ardentes. Le gros monsieur passa près d'eux, leur jeta un regard indifférent et s'éloigna vers le bas de l'église, en tenant toujours son chapeau dans son dos. Mais du roi, qui songeait à obtenir un rendez-vous ailleurs qu'à la Trinité, murmura « Où vous verrai-je demain ?» Elle ne répondit pas. Elle semblait inanimée, changée en statue de la prière. Il reprit « Demain, voulez-vous que je vous retrouve au parc Monceau ?» Elle tourna vers lui sa face redécouverte, une face livide, crispée par une souffrance affreuse, et, d'une voix saccadée, « Laissez-moi, laissez-moi maintenant, allez-vous-en, allez-vous-en. Seulement 5 minutes, je souffre trop près de vous. Je veux prier, je ne peux pas, allez-vous-en, laissez-moi prier, seul 5 minutes, je ne peux pas. Laissez-moi implorer Dieu, qu'il me pardonne, qu'il me sauve. Laissez-moi 5 minutes. » Elle avait un visage tellement bouleversé, une figure si douloureuse, qu'il se leva sans dire un mot, puis, après un peu d'hésitation, il demanda « Je reviendrai tout à l'heure ?» Elle fit un signe de tête qui voulait dire « Oui, tout à l'heure » et il remonta vers le chœur. Alors, elle tenta de prier. Elle fit un effort d'invocation surhumain pour appeler Dieu, et, le corps vibrant, l'âme éperdue, elle cria « Pitié !» vers le ciel. Elle fermait ses yeux avec rage pour ne plus voir celui qui venait de s'en aller. Elle le chassait de sa pensée, elle se débattait contre lui, mais, au lieu de l'apparition céleste attendue dans la détresse de son cœur, elle apercevait toujours la moustache frisée du jeune homme. Depuis 1 an, elle luttait ainsi tous les jours, tous les soirs, contre cette obsession grandissante, contre cette image qui hantait ses rêves, qui hantait sa chair et troublait ses nuits. Elle se sentait prise comme une bête dans un filet, liée, jetée entre les bras de ce mal qui l'avait vaincue, conquise, rien que par le poil de sa lèvre et par la couleur de ses yeux. Et maintenant, dans cette église, tout près de Dieu, elle se sentait plus faible, plus abandonnée, plus perdue encore que chez elle. Elle ne pouvait plus prier, elle ne pouvait penser qu'à lui. Elle souffrait déjà qu'il se fût éloigné. Elle luttait cependant en désespérée, elle se défendait, appelait du secours de toute la force de son âme. Elle eût voulu mourir, plutôt que de tomber ainsi, elle qui n'avait point failli. Elle murmurait des paroles éperdues de supplication, mais elle écoutait le pas de Georges s'affaiblir dans le lointain des voûtes. Elle comprit que c'était fini, que la lutte était inutile. Elle ne voulait pas céder pourtant, et elle fut saisie par une de ces crises d'énervement qui jettent les femmes palpitantes, hurlantes et tordues sur le sol. Elle tremblait de tous ses membres, sentant bien qu'elle allait tomber, se rouler entre les chaises, en poussant des cris aigus. Quelqu'un s'approchait d'une marche rapide, elle tourna la tête. C'était un prêtre. Alors elle se leva, courut à lui en tenant ses mains jointes, et elle balbutia « Oh, sauvez-moi, sauvez-moi » Il s'arrêta, surpris. « Qu'est-ce que vous désirez, madame ?»« Je veux que vous me sauviez. Ayez pitié de moi. Si vous ne venez pas à mon aide, je suis perdu. » Il la regardait, se demandant si elle n'était pas folle. Il reprit « Que puis-je faire pour vous ?» C'était un jeune homme, grand, un peu gras, aux joues pleines et tombantes, teinté de noir par la barbe rasée avec soin.
un beau vicaire de ville, de quartier opulent, habitué aux riches pénitentes. « Recevez ma confession, dit-elle, et conseillez-moi, soutenez-moi, dites-moi ce qu'il faut faire. » Il répondit « Je confesse tous les samedis, de 3 heures à 6 heures. » Ayant saisi son bras, elle le serrait en répétant « Non, 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 tout de suite, tout de suite. Il le faut, il est là, dans cette église, il m'attend. » Le prêtre demanda « Qui est-ce qui vous attend ?»« Un homme qui va me perdre, qui va me prendre. Si vous ne me sauvez pas, je ne peux plus le fuir. Je suis trop faible, si faible, si faible. » Elle s'abattit à ses genoux et, sanglotant, « Oh, ayez pitié de moi, mon père. Sauvez-moi, au nom de Dieu, sauvez-moi. » Elle le tenait par sa robe noire pour qu'il ne pût s'échapper, et lui, inquiet, regardait de tous les côtés si quelque œil malveillant ou dévot ne voyait point cette femme tomber à ses pieds. Comprenant, enfin, qu'il ne lui échapperait pas, « Relevez-vous, dit-il, j'ai justement sur moi la clé du confessionnal. » Et, fouillant dans sa poche, il en tira un anneau garni de clés, puis il en choisit une, et il se dirigea d'un pas rapide vers les petites cabanes de bois, sorte de boîtes aux ordures de l'âme, où les croyants vident leurs péchés. Il entra par la porte du milieu, qu'il referma sur lui, et madame Walter, s'étant jetée dans l'étroite case d'à côté, balbutia avec ferveur, avec un élan passionné d'espérance. « Bénissez-moi, mon père, parce que j'ai péché. » Duroy, ayant fait le tour du chœur, descendit la nef de gauche. Il arrivait au milieu quand il rencontra le gros monsieur chauve, allant toujours de son pas tranquille, et il se demanda « Qu'est-ce que ce particulier-là peut bien faire ici ?» Le promeneur aussi avait ralenti sa marche et regardait Georges avec un désir visible de lui parler. Quand il fut tout près, il salua et, très poliment, « Je vous demande pardon, monsieur, de vous déranger, mais pourriez-vous me dire à quelle époque a été construit ce monument ?» Duroy répondit « Ma foi, je n'en sais trop rien. Je pense qu'il y a 20 ans ou 25 ans. C'est d'ailleurs la première fois que j'y entre. » « Moi aussi, je ne l'avais jamais vu. » Alors le journaliste, qu'un intérêt gagnait, reprit « Il me semble que vous le visitez avec grand soin. Vous l'étudiez dans ses détails. » L'autre, avec résignation, « Je ne le visite pas, monsieur. J'attends ma femme, qui m'a donné rendez-vous ici et qui est fort en retard. » Puis il se tut, et après quelques secondes, « Il fait rudement chaud dehors. » Duroy le considérait, lui trouvant une bonne tête, et tout à coup, il s'imagina qu'il ressemblait à Forestier. « Vous êtes de la province ?» dit-il. « Oui, je suis de Rennes. Et vous, monsieur, c'est par curiosité que vous êtes entré dans cette église ?»« Non, j'attends une femme, moi. » Et, l'ayant salué, le journaliste s'éloigna, le sourire aux lèvres. En approchant de la grande porte, il revit la pauvresse, toujours à genoux et priant toujours. Il pensa « Christi, elle a l'invocation tenace !» Il n'était plus ému, il ne la plaignait plus. Il passa et, doucement, se mit à remonter la nef de droite pour retrouver madame Walter. Il guettait de loin la place où il l'avait laissée, s'étonnant de ne pas l'apercevoir. Il crut s'être trompé de pilier, alla jusqu'au dernier, et revint ensuite. Elle était donc partie. Il demeurait surpris et furieux. Puis il s'imagina qu'elle le cherchait, et il refit le tour de l'église. Ne l'ayant point trouvée, il retourna s'asseoir sur la chaise qu'elle avait occupée, espérant qu'elle l'y rejoindrait, et il attendit. Bientôt, un léger murmure de voix éveilla son attention. Il n'avait vu personne dans ce coin de l'église. D'où venait donc ce chuchotement? Il se leva pour chercher, et il aperçut, dans la chapelle voisine, les portes du confessionnal. Un bout de robe
sortait de l'une et traînait sur le pavé. Il s'approcha pour examiner la femme. Il la reconnut. Elle se confessait. Il sentit un désir violent de la prendre par les épaules et de l'arracher de cette boîte. Puis il pensa, « Bah, c'est le tour du curé, ce sera le mien demain. » Et il s'assit tranquillement en face des guichets de la pénitence, attendant son heure et ricanant à présent de l'aventure. Il attendit longtemps. Enfin, Madame Walter se releva, se retourna, le vit et vint à lui. Elle avait un visage froid et sévère. « Monsieur, dit-elle, je vous prie de ne pas m'accompagner, de ne pas me suivre et de ne plus venir seul chez moi. Vous ne seriez point reçu. Adieu. » Et elle s'en alla d'une démarche digne. Il la laissa s'éloigner, car il avait pour principe de ne jamais forcer les événements. Puis, comme le prêtre, un peu troublé, sortait à son tour de son réduit, il marcha droit à lui, et, le regardant au fond des yeux, il lui grogna dans le nez. « Si vous ne portiez point une jupe, vous, quelle paire de soufflets sur votre vilain museau !» Puis il pivota sur ses talons et sortit de l'église en sifflotant. Debout sous le portail, le gros monsieur, le chapeau sur la tête et les mains derrière le dos, las d'attendre, parcourait du regard la vaste place et toutes les rues qui s'y rejoignent. Quand Duroy passa près de lui, ils se saluèrent. Le journaliste, se trouvant libre, descendit à la vie française. Dès l'entrée, il vit, à la mine affairée des garçons, qu'il se passait des choses anormales, et il entra brusquement dans le cabinet du directeur. Le père Walter, debout, nerveux, dictait un article par phrases hachées, donnait entre deux alinéas des missions à ses reporters qui l'entouraient, faisait des recommandations à Boisrenard et décachetait des lettres. Quand Duroy entra, le patron poussa un cri de joie. « Ah, quelle chance! Voilà bel ami !» Il s'arrêta net, un peu confus, et s'excusa. « Je vous demande pardon de vous avoir appelé ainsi. Je suis très troublé par les circonstances. Et puis j'entends ma femme et mes filles vous nommer bel ami du matin au soir. Et je finis par en prendre moi-même l'habitude. Vous ne m'en voulez pas ?» Georges riait. « Pas du tout. Ce surnom n'a rien qui me déplaise. » Le père Walter reprit. « Très bien. Alors je vous baptise bel ami comme tout le monde. Eh bien voilà, nous avons de gros événements. Le ministère est tombé sur un vote de 310 voix contre 102. Nos vacances sont encore remises au calende grec. Et nous voici au 28 juillet. L'Espagne se fâche pour le Maroc, c'est ce qui a jeté bas Durand-de-Leyne et ses acolytes. Nous sommes dans le pétrin jusqu'au cou. Marot est chargé de former un nouveau cabinet. Il prend le général Boutin-d'Acre à la guerre et notre ami Laroche-Mathieu aux affaires étrangères. Il garde lui-même le portefeuille de l'intérieur avec la présidence du Conseil. Nous allons devenir une feuille officieuse. Je fais l'article de tête, une simple déclaration de principe, en traçant leur voie au ministre. » Le bonhomme sourit et reprit. « La voie qu'il compte suivre, bien entendu. Mais il me faudrait quelque chose d'intéressant sur la question du Maroc. Une actualité, une chronique à effet, à sensation, je ne sais quoi. Trouvez-moi ça à vous. » Duroy réfléchit une seconde, puis répondit « J'ai votre affaire. Je vous donne une étude sur la situation politique de toute notre colonie africaine, avec la Tunisie à gauche, l'Algérie au milieu et le Maroc à droite, l'histoire des races qui peuplent ce grand territoire, et le récit d'une excursion sur la frontière marocaine jusqu'à la grande oasis du Figuig, où aucun Européen n'a pénétré, et qui est la cause du conflit actuel. Ça vous va-t-il » Le père Walter s'écria « Admirable ! Et quel titre ? De Tunis à Tanger ? Superbe !» Et Duroy s'en alla fouiller dans la collection de la vie française pour retrouver son premier article, Les Mémoires d'un chasseur d'Afrique, qui, débaptisé, retapé et modifié, ferait admirablement l'affaire, d'un bout à l'autre,
puisqu'il y était question de politique coloniale, de la population algérienne et d'une excursion dans la province d'Oran. En 3/4 d'heure, la chose fut refaite, rafistolée, mise au point, avec une saveur d'actualité et des louanges pour le nouveau cabinet. Le directeur, ayant lu l'article, déclara « C'est parfait, parfait, parfait. Vous êtes un homme précieux. Tous mes compliments. » Et Duroy rentra dîner, enchanté de sa journée, malgré l'échec de la Trinité, car il sentait bien la partie gagnée. Sa femme, fiévreuse, l'attendait. Elle s'écria en le voyant. « Tu sais que Laroche est ministre des Affaires étrangères ?»« Oui, je viens même de faire un article sur l'Algérie à ce sujet. »« Quoi donc ? Tu le connais, le premier que nous ayons écrit ensemble. Les Mémoires d'un chasseur d'Afrique, revus et corrigés pour la circonstance. » Elle sourit. « Ah oui, mais ça va très bien. » Puis, après avoir songé quelques instants, « J'y pense, cette suite que tu devais faire alors et que tu as laissée en route, nous pouvons nous y mettre à présent. Ça nous donnera une jolie série, bien en situation. » Il répondit en s'asseyant devant son potage. « Parfaitement, rien ne s'y oppose plus, maintenant que ce cocu de forestier est trépassé. » Elle répliqua vivement, d'un ton sec, blessé. « Cette plaisanterie est plus que déplacée, et je te prie d'y mettre un terme. Voilà trop longtemps qu'elle dure. » Il allait riposter avec ironie. On lui apporta une dépêche contenant cette seule phrase, sans signature. « J'avais perdu la tête. Pardonnez-moi, et venez demain, 4 heures, au parc Monceau. » Il comprit, et, le cœur tout à coup plein de joie, il dit à sa femme, en glissant le papier bleu dans sa poche, « Je ne le ferai plus, ma chérie. C'est bête, je le reconnais. » Et il commença à dîner. Tout en mangeant, il se répétait ces quelques mots. « J'avais perdu la tête. Pardonnez-moi, et venez demain, 4 heures, au parc Monceau. » Donc, elle cédait. Cela voulait dire « Je me rends, je suis à vous, où vous voudrez, quand vous voudrez. » Et se mit à rire. Madeleine demanda « Qu'est-ce que tu as ?»« Pas grand-chose. Je pense à un curé que j'ai rencontré tantôt et qui avait une bonne binette. » Duroy arriva juste à l'heure au rendez-vous du lendemain. Sur tous les bancs du parc étaient assis des bourgeois accablés par la chaleur et des bonnes nonchalantes qui semblaient rêver pendant que les enfants se roulaient dans le sable des chemins. Il trouva Madame Walter dans la petite ruine antique où coule une source. Elle faisait le tour du cirque étroit de colonnettes d'un air inquiet et malheureux. Aussitôt qu'il l'eut salué, « Comme il y a du monde dans ce jardin, » dit-elle. Il saisit l'occasion. « Oui, c'est vrai. Voulez-vous venir autre part ?»« Mais où ?»« N'importe où, dans une voiture, par exemple. Vous baisserez le store de votre côté et vous serez bien à l'abri. »« Oui, j'aime mieux ça. Ici, je meurs de peur. » « Eh bien, vous allez me retrouver dans 5 minutes à la porte qui donne sur le boulevard extérieur. J'y arriverai avec un fiacre. » Et il partit en courant. Dès qu'elle eut rejoint et qu'elle eut bien voilé la vitre de son côté, elle demanda « Où avez-vous dit au cocher de nous conduire ?» Georges répondit « Ne vous occupez de rien. Il est au courant. » Il avait donné à l'homme l'adresse de son appartement de la rue de Constantinople. Elle reprit « Vous ne vous figurez pas, comme je souffre, à cause de vous, comme je suis tourmentée et torturée. Hier, j'ai été dure dans l'église, mais je voulais vous fuir à tout prix. J'ai tellement peur de me trouver seule avec vous. M'avez-vous pardonné ?» Il lui serrait les mains. « Oui, oui, qu'est-ce que je ne vous pardonnerai pas, vous aimant comme je vous aime. » Elle le regardait d'un air suppliant. « Écoutez, il faut me promettre de me respecter, de ne pas... Autrement, je ne pourrai plus vous revoir. » Il ne répondit point d'abord. Il avait sous la moustache ce sourire fin
qui troublait les femmes. Il finit par murmurer « Je suis votre esclave ». Alors elle se mit à lui raconter comment elle s'était aperçue qu'elle l'aimait, en apprenant qu'il allait épouser Madeleine Forestier. Elle donnait des détails, de petits détails de date et de choses intimes. Soudain, elle se tut. La voiture venait de s'arrêter. Duroy ouvrit la portière. « Où sommes-nous » dit-elle. Il répondit « Descendez et entrez dans cette maison. Nous y serons plus tranquilles. »« Mais où sommes-nous » ?»« Chez moi. C'est mon appartement de garçon que j'ai repris pour quelques jours, pour avoir un coin où nous puissions nous voir. » Elle s'était cramponnée au capiton du fiacre, épouvantée à l'idée de ce tête-à-tête, et elle balbutiait. « Non, non, je ne veux pas, je ne veux pas !» Il prononça d'une voix énergique. « Je vous jure de vous respecter. Venez, vous voyez bien qu'on nous regarde, qu'on va se rassembler autour de nous. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, descendez !» Et il répéta « Je vous jure de vous respecter. » Un marchand de vin, sur sa porte, les regardait d'un air curieux. Elle fut saisie de terreur et s'élança dans la maison. Elle allait monter l'escalier, il la retint par le bras. « C'est ici, au rez-de-chaussée !» Et il la poussa dans son logis. Dès qu'il eut refermé la porte, il la saisit comme une proie. Elle se débattait, luttait, bégayait. « Oh mon Dieu! Oh mon Dieu !» Il lui baisait le cou, les yeux, les lèvres, avec emportement, sans qu'elle pût éviter ses caresses furieuses, et, tout en le repoussant, tout en fuyant sa bouche, elle lui rendait, malgré elle, ses baisers. Tout d'un coup, elle cessa de se débattre, et, vaincue, résignée, se laissa dévêtir par lui. Il enlevait une à une, adroitement et vite, toutes les parties de son costume, avec des doigts légers de femme de chambre. Elle lui avait arraché des mains son corsage pour se cacher la figure dedans, et elle demeurait debout, toute blanche, au milieu de ses robes abattues à ses pieds. Il lui laissa ses bottines et l'emporta dans ses bras vers le lit. Alors, elle lui murmura à l'oreille, d'une voix brisée, « Je vous jure que je n'ai jamais eu d'amant. » Comme une jeune fille aurait dit « Je vous jure que je suis vierge. » Et il pensait « Voilà ce qui m'est bien égal, par exemple. » Chapitre 5. L'automne était venu. Les Duroy avaient passé à Paris tout l'été, menant une campagne énergique dans la vie française en faveur du nouveau cabinet pendant les courtes vacances des députés. Quoiqu'on fût seulement dans les premiers jours d'octobre, les chambres allaient reprendre leurs séances, car les affaires du Maroc devenaient menaçantes. Personne, au fond, ne croyait à une expédition vers Tanger, bien que, le jour de la séparation du Parlement, un député de la droite, le comte de Lambert-Sarrazin, dans un discours plein d'esprit, applaudi même par les centres, eût offert de parier et de donner en gage sa moustache, comme avait fait jadis un célèbre vice-roi des Indes, contre les favoris du chef du Conseil, que le nouveau cabinet ne se pourrait tenir d'imiter l'ancien et d'envoyer une armée à Tanger en pendant à celle de Tunis, par amour de la symétrie comme on met deux vases sur une cheminée. Il avait ajouté « La terre d'Afrique est en effet une cheminée pour la France, messieurs, une cheminée qui brûle notre meilleur bois, une cheminée à grand tirage qu'on allume avec le papier de la banque. Vous vous êtes offert la fantaisie artiste d'orner l'angle de gauche d'un bibelot tunisien qui vous coûte cher. Vous verrez que M. Marot va vouloir imiter son prédécesseur et orner l'angle de droite avec un bibelot marocain. » Ce discours, demeuré célèbre,
avait servi de thème à Duroy pour 10 articles sur la colonie algérienne, pour toute sa série interrompue lors de ses débuts au journal. Et il avait soutenu énergiquement l'idée d'une expédition militaire, bien qu'il fût convaincu qu'elle n'aurait pas lieu. Il avait fait vibrer la corde patriotique et bombardé l'Espagne avec tout l'arsenal d'arguments méprisants qu'on emploie contre les peuples dont les intérêts sont contraires aux vôtres. La vie française avait gagné une importance considérable à ses attaches connues avec le pouvoir. Elle donnait, avant les feuilles les plus sérieuses, les nouvelles politiques, indiquait par des nuances les intentions des ministres, ses amis, et tous les journaux de Paris et de la province cherchaient chez elle leurs informations. On la citait, on la redoutait, on commençait à la respecter. Ce n'était plus l'organe suspect d'un groupe de tripoteurs politiques, mais l'organe avoué du cabinet. Laroche-Mathieu était l'âme du journal, et Duroy son porte-voix. Le père Walter, député muet et directeur cauteleux, sachant s'effacer, s'occupait dans l'ombre, disait-on, d'une grosse affaire de mine de cuivre au Maroc. Le salon de Madeleine était devenu un centre influent où se réunissaient chaque semaine plusieurs membres du cabinet. Le président du conseil avait même dîné 2 fois chez elle. Et les femmes des hommes d'État, qui hésitaient autrefois à franchir sa porte, se vantaient à présent d'être ses amies, lui faisant plus de visites qu'elle n'en recevait d'elle. Le ministre des Affaires étrangères régnait presque en maître dans la maison. Il y venait à toute heure, apportant des dépêches, des renseignements, des informations, qu'il dictait soit au mari, soit à la femme, comme s'ils eussent été ses secrétaires. Quand Duroy, après le départ du ministre, demeurait seul en face de Madeleine, il s'emportait, avec des menaces dans la voix et des insinuations perfides dans les paroles, contre les allures de ce médiocre parvenu. Mais elle haussait les épaules avec mépris, répétant « Fais-en autant que lui, toi. Deviens ministre, et tu pourras faire ta tête. Jusque-là, tais-toi. » Il frisait sa moustache en la regardant de côté. « On ne sait pas de quoi je suis capable, disait-il. On l'apprendra peut-être, un jour. » Elle répondait avec philosophie. « Qui vivra, verra. » Le matin de la rentrée des chambres, la jeune femme, encore au lit, faisait 1000 recommandations à son mari qui s'habillait, afin d'aller déjeuner chez M. Laroche-Mathieu et de recevoir ses instructions avant la séance pour l'article politique du lendemain dans La Vie française. Cet article devant être une sorte de déclaration officieuse des projets réels du cabinet. Madeleine disait « Surtout, n'oublie pas de lui demander si le général Belloncle est envoyé à Oran, comme il en était question. Cela aurait une grande signification. » Georges, nerveux, répondit « Mais je sais aussi bien que toi ce que j'ai à faire. Fiche-moi la paix avec tes rabâchages. » Elle reprit tranquillement « Mon cher, tu oublies toujours la moitié des commissions dont je te charge pour le ministre. » Il grogna « Elle m'embête, ton ministre, à la fin. C'est un serein. » Elle dit avec calme « Ce n'est pas plus mon ministre que le tien. Il t'est plus utile qu'à moi. » Il s'était tourné un peu vers elle, en ricanant « Pardon, il ne me fait pas la cour, à moi. » Elle déclara lentement « À moi non plus, d'ailleurs, mais il fait notre fortune. » Il se tut, puis, après quelques instants, « Si j'avais à choisir parmi tes adorateurs, j'aimerais encore mieux cette vieille ganache de Vaudrec. Qu'est-ce qu'il devient, celui-là? Je ne l'ai pas vu depuis 8 jours. » Elle répliqua, sans s'émouvoir. « Il est souffrant. Il m'a écrit qu'il gardait même le lit, avec une attaque de gouttes. Tu devrais passer prendre de ses nouvelles. Tu sais qu'il t'aime beaucoup, et cela lui ferait plaisir. » Georges répondit « Oui, certainement. J'irai tantôt. » Il avait achevé sa toilette, et, son chapeau sur la tête, il cherchait s'il n'avait rien négligé. N'ayant rien trouvé, il s'approcha du lit,
embrassa sa femme sur le front. « À tantôt, ma chérie. Je ne serai pas rentré avant 7 heures, au plus tôt. » Et il sortit. Monsieur Laroche-Mathieu l'attendait, car il déjeunait à 10 heures ce jour-là, le conseil devant se réunir à midi avant la réouverture du Parlement. Dès qu'ils furent à table, seul avec le secrétaire particulier du ministre, Monsieur Laroche-Mathieu n'ayant pas voulu changer l'heure de son repas, Duroy parla de son article. Il en indiqua la ligne, consultant ses notes griffonnées sur des cartes de visite. Puis, quand il eut fini, « Voyez-vous quelque chose à modifier, mon cher ministre ?»« Fort peu, mon cher ami. Vous êtes peut-être un peu trop affirmatif dans l'affaire du Maroc. Parlez de l'expédition comme si elle devait avoir lieu, mais en laissant bien entendre qu'elle n'aura pas lieu et que vous n'y croyez pas le moins du monde. Faites que le public lise bien entre les lignes que nous n'irons pas nous fourrer dans cette aventure. »« Parfaitement, j'ai compris, et je me ferai bien comprendre. Ma femme m'a chargé de vous demander à ce sujet si le général Bel-Oncle serait envoyé à Oran. Après ce que vous venez de dire, je conclus que non. » L'homme d'État répondit « Non. » Puis on causa de la session qui s'ouvrait. Laroche-Mathieu se mit à pérorer, préparant l'effet des phrases qu'il allait répandre sur ses collègues quelques heures plus tard. Il agitait sa main droite, levant en l'air tantôt sa fourchette, tantôt son couteau, tantôt une bouchée de pain, et, sans regarder personne, s'adressant à l'assemblée invisible, il expectorait son éloquence liquoreuse. Une très petite moustache, roulée, redressait sur sa lèvre 2 pointes pareilles à des queues de scorpion, et ses cheveux, huilés de brillantine, séparés au milieu du front, arrondissaient sur ses tempes 2 bandeaux de bellâtre provincial. Il était un peu trop gras, un peu bouffi, bien que jeune. Le ventre tendait son gilet. Le secrétaire particulier mangeait et buvait tranquillement, accoutumé sans doute à ses douches de faconde. Mais Duroy, que la jalousie du succès obtenu mordait au cœur, songeait « Va donc, Ganache, quel crétin que ces hommes politiques !» Et, comparant sa valeur à lui, à l'importance bavarde de ce ministre, il se disait « Christi, si j'avais seulement 100 000 francs nets pour me présenter à la députation dans mon beau pays de Rohan, pour rouler dans la pâte de leur grosse malice, mes braves Normands, finauds et lourdeaux, quel homme d'État je ferais, à côté de ces polissons imprévoyants !» Jusqu'au café, M. Laroche-Mathieu parla, puis, ayant vu qu'il était tard, il sonna pour qu'on fît avancer son coupé et, tendant la main au journaliste, « C'est bien compris, mon cher ami. »« Parfaitement, mon cher ministre, comptez sur moi. » Et Duroy s'en alla tout doucement vers le journal pour commencer son article, car il n'avait rien à faire jusqu'à 4 heures. À 4 heures, il devait retrouver, rue de Constantinople, Madame de Marelle, qu'il y voyait régulièrement 2 fois par semaine, le lundi et le vendredi. Mais, en entrant à la rédaction, on lui remit une dépêche fermée. Elle était de Madame Walter et disait « Il faut absolument que je te parle aujourd'hui. C'est très grave, très grave. Attends-moi à 2 heures, rue de Constantinople. Je peux te rendre un grand service. Ton ami jusqu'à la mort, Virginie. » Il jura « Nom de Dieu, quel crampon !» Et saisi par un accès de mauvaise humeur, il ressortit aussitôt, trop irrité pour travailler. Depuis 6 semaines, il essayait de rompre avec elle, sans parvenir à lasser son attachement acharné. Elle avait eu, après sa chute, un accès de remords épouvantable, et dans 3 rendez-vous successifs, avait accablé son amant de reproches et de malédictions. Ennuyé de ces scènes et déjà rassasié de cette femme mûre et dramatique, il s'était simplement éloigné, espérant que l'aventure serait finie de cette façon. Mais alors, elle s'était accrochée à lui éperdument, se jetant dans cet amour
comme on se jette dans une rivière avec une pierre au cou. Il s'était laissé reprendre par faiblesse, par complaisance, par égard, et elle l'avait emprisonné dans une passion effrénée et fatigante. Elle l'avait persécuté de sa tendresse. Elle voulait le voir tous les jours, l'appelait à tout moment par des télégrammes pour des rencontres rapides au coin des rues, dans un magasin, dans un jardin public. Elle lui répétait alors, en quelques phrases, toujours les mêmes, qu'elle l'adorait et l'idolâtrait, puis elle le quittait en lui jurant qu'elle était bien heureuse de l'avoir vu. Elle se montrait tout autre qu'il ne l'avait rêvé, essayant de le séduire avec des grâces puériles, des enfantillages d'amour ridicules à son âge. Étant demeurée jusque-là strictement honnête, vierge de cœur, fermée à tout sentiment, ignorante de toute sensualité, ça avait été tout d'un coup, chez cette femme sage, dont la quarantaine tranquille semblait un automne pâle après un été froid, ça avait été une sorte de printemps fané, plein de petites fleurs mal sorties et de bourgeons avortés, une étrange éclosion d'amour, de fillettes, d'amour tardif, ardent et naïf, fait d'élans imprévus, de petits cris de 16 ans, de cajoleries embarrassantes, de grâces vieillies sans avoir été jeune. Elle lui écrivait 10 lettres en un jour, des lettres niaisement folles, d'un style bizarre, poétique et risible, orné comme celui des Indiens, plein de noms de bêtes et d'oiseaux. Dès qu'ils étaient seuls, elle l'embrassait, avec des gentillesses lourdes de grosses gamines, des mous de lèvres un peu grotesques, des sauteries qui secouaient sa poitrine trop pesante sous l'étoffe du corsage. Il était surtout écœuré de l'entendre dire « mon rat, mon chien, mon chat, mon bijou, mon oiseau bleu, mon trésor », et de la voir s'offrir à lui chaque fois avec une petite comédie de pudeur enfantine, de petits mouvements de crainte qu'elle jugeait gentils, et de petits jeux de pensionnaires dépravés. Elle demandait « à qui cette bouche-là ?» Et quand il ne répondait pas tout de suite, « c'est à moi ?» Elle insistait jusqu'à le faire pâlir d'énervement. Elle aurait dû sentir, lui semblait-il, qu'il faut en amour un tact, une adresse, une prudence et une justesse extrême, que s'étant donnée à lui, elle, mûre, mère de famille, femme du monde, elle devait se livrer gravement, avec une sorte d'emportement contenu, sévère, avec des larmes peut-être, mais avec les larmes de Didon, non plus avec celles de Juliette. Elle lui répétait sans cesse « Comme je t'aime, mon petit, m'aimes-tu autant dit, mon bébé ?» Il ne pouvait plus l'entendre prononcer « mon petit » ni « mon bébé » sans avoir envie de l'appeler « ma vieille ». Elle lui disait « Quelle folie j'ai faite de te céder, mais je ne le regrette pas. C'est si bon d'aimer. » Tout cela semblait à Georges irritant dans cette bouche. Elle murmurait « C'est si bon d'aimer », comme l'aurait fait une ingénue au théâtre. Et puis, elle l'exaspérait par la maladresse de sa caresse. Devenue soudain sensuelle sous le baiser de ce beau garçon qui avait si fort allumé son sang, elle apportait dans son étreinte une ardeur inhabile et une application sérieuse qui donnait à rire à Duroy et le faisait songer au vieillard qui essaye d'apprendre à lire. Et quand elle aurait dû le meurtrir dans ses bras, en le regardant ardemment de cet œil profond et terrible, qu'ont certaines femmes défraîchies, superbes en leur dernier amour, quand elle aurait dû le mordre de sa bouche muette et frissonnante, en l'écrasant sous sa chair épaisse et chaude, fatiguée mais insatiable, elle se trémoussait comme une gamine et zézayait pour être gracieuse. « T'aime tant, mon petit, t'aime tant !»
fais un beau amour à ta petite femme. » Il avait alors une envie folle de jurer, de prendre son chapeau et de partir en tapant la porte. Il s'était vu souvent, dans les premiers temps, rue de Constantinople, mais Duroy, qui redoutait une rencontre avec madame de Marelle, trouvait 1000 prétextes maintenant pour se refuser à ces rendez-vous. Il avait dû alors venir presque tous les jours chez elle, tantôt déjeuner, tantôt dîner. Elle lui serrait la main sous la table, lui tendait sa bouche derrière les portes. Mais lui s'amusait surtout à jouer avec Suzanne, qui l'égayait par ses drôleries. Dans son corps de poupée s'agitait un esprit agile et malin, imprévu et sournois, qui faisait toujours la parade comme une marionnette de foire. Elle se moquait de tout et de tout le monde, avec un à-propos mordant. Georges excitait sa verve, la poussait à l'ironie, et ils s'entendaient à merveille. Elle appelait à tout instant « Écoutez, belle amie, venez ici, belle amie !» Il quittait aussitôt la maman pour courir à la fillette, qui lui murmurait quelques méchancetés dans l'oreille, et ils riaient de tout leur cœur. Cependant, dégoûté de l'amour de la mère, il en arrivait à une insurmontable répugnance. Il ne pouvait plus la voir, ni l'entendre, ni penser à elle sans colère. Il cessa donc d'aller chez elle, de répondre à ses lettres et de céder à ses appels. Elle comprit enfin qu'il ne l'aimait plus et souffrit horriblement, mais elle s'acharna, elle l'épia, le suivit, l'attendit dans un fiacre au store baissé, à la porte du journal, à la porte de sa maison, dans les rues où elle espérait qu'il passerait. Il avait envie de la maltraiter, de l'injurier, de la frapper, de lui dire nettement « Zut, j'en ai assez, vous m'embêtez !» Mais il gardait toujours quelques ménagements à cause de la vie française. Et il tâchait, à force de froideur, de dureté enveloppée d'égards, et même de paroles rudes par moments, de lui faire comprendre qu'il fallait bien que cela finît. Elle s'entêtait surtout à chercher des ruses pour l'attirer rue de Constantinople, et il tremblait sans cesse que les deux femmes ne se trouvassent un jour nez à nez à la porte. Son affection pour madame de Marelle, au contraire, avait grandi pendant l'été. Il l'appelait son gamin, et décidément, elle lui plaisait. Leurs deux natures avaient des crochets pareils. Ils étaient bien, l'un et l'autre, de la race aventureuse, des vagabonds de la vie, de ces vagabonds mondains qui ressemblent fort, sans s'en douter, aux bohèmes des grandes routes. Ils avaient eu un été d'amour charmant, un été d'étudiants qui font la noce, s'échappant pour aller déjeuner ou dîner à Argenteuil, à Bougival, à Maison, à Poissy, passant des heures dans un bateau à cueillir des fleurs le long des berges. Elle adorait les fritures de Seine, les gibelottes et les matelotes, les tonnelles des cabarets et les cris des canotiers. Il aimait partir avec elle, par un jour clair, sur l'impériale d'un train de banlieue, et traverser, en disant des bêtises gaies, la vilaine campagne de Paris, où bourgeonnent d'affreux chalets bourgeois. Et quand il lui fallait rentrer, pour dîner chez madame Walter, il haïssait la vieille maîtresse acharnée, en souvenir de la jeune qu'il venait de quitter, et qui avait défloré ses désirs et moissonné son ardeur dans les herbes du bord de l'eau. Il se croyait enfin à peu près délivré de la patronne, à qui il avait exprimé d'une façon claire, presque brutale, sa résolution de rompre, quand il reçut au journal le télégramme l'appelant à 2 heures rue de Constantinople. Il le relisait en marchant. « Il faut absolument que je te parle aujourd'hui. C'est très grave, très grave. Attends-moi à 2 heures, rue de Constantinople. Je peux te rendre un grand service. Ton amie jusqu'à la mort, Virginie. » Il pensait « Qu'est-ce qu'elle me veut encore, cette vieille chouette ? Je parie qu'elle n'a rien à me dire. Elle va me répéter qu'elle m'adore.
Pourtant, il faut voir. Elle parle d'une chose très grave et d'un grand service. C'est peut-être vrai. Et Clotilde qui vient à 4 heures. Il faut que j'expédie la première à 3 heures au plus tard. Sacristi, pourvu qu'elles ne se rencontrent pas. Quelle rosse que les femmes. Et il songea qu'en effet, la sienne était la seule qui ne le tourmentait jamais. Elle vivait de son côté, et elle avait l'air de l'aimer beaucoup, aux heures destinées à l'amour, car elle n'admettait pas qu'on dérangeât l'ordre immuable des occupations ordinaires de la vie. Il allait à pas lents vers son logis de rendez-vous, s'excitant mentalement contre la patronne. « Ah, je vais la recevoir d'une jolie façon, si elle n'a rien à me dire. Le français de Cambronne sera académique auprès du mien. Je lui déclare que je ne fiche plus les pieds chez elle d'abord. » Et il entra pour attendre Madame Walter. Elle arriva presque aussitôt, et dès qu'elle l'eut aperçu, « Ah, tu as reçu ma dépêche. Quelle chance !» Il avait pris un visage méchant. « Parbleu, je l'ai trouvé au journal, au moment où je partais pour la chambre. Qu'est-ce que tu me veux encore ?» Elle avait relevé sa voilette pour l'embrasser, et elle s'approchait avec un air craintif et soumis de chienne souvent battue. « Comme tu es cruel pour moi, comme tu me parles durement. Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu ne te figures pas comme je souffre par toi ?» Il grogna. « Tu ne vas pas recommencer. » Elle était debout, tout près de lui, attendant un sourire, un geste, pour se jeter dans ses bras. Elle murmura « Il ne fallait pas me prendre pour me traiter ainsi. Il fallait me laisser sage et heureuse, comme j'étais. Te rappelles-tu ce que tu me disais dans l'église, et comme tu m'as fait entrer de force dans cette maison? Et voilà maintenant comment tu me parles, comment tu me reçois. Mon Dieu, que tu me fais mal !» Il frappa du pied, et violemment. « Ah, mais zut, en voilà assez. Je ne peux pas te voir une minute sans entendre cette chanson-là. On dirait vraiment que je t'ai prise à 12 ans et que tu étais ignorante comme un ange. Non, ma chère, rétablissons les faits. Il n'y a pas eu détournement de mineur. Tu t'es donné à moi en plein âge de raison. Je t'en remercie, je t'en suis infiniment reconnaissant, mais je ne suis pas tenu d'être attaché à ta jupe jusqu'à la mort. Tu as un mari et j'ai une femme. Nous ne sommes libres ni l'un ni l'autre, nous nous sommes offerts un caprice, ni vu ni connu, c'est fini. » Elle dit « Oh, que tu es brutal, que tu es grossier, que tu es infâme. Non, je n'étais plus une jeune fille, mais je n'avais jamais aimé, jamais failli. » Il lui coupa la parole. « Tu me l'as déjà répété 20 fois, je le sais, mais tu avais eu 2 enfants, je ne t'ai donc pas défloré. » Elle recula. « Oh, Georges, c'est indigne !» Et, portant ses 2 mains à sa poitrine, elle commença à suffoquer, avec des sanglots qui lui montaient à la gorge. Quand il vit les larmes arriver, il prit son chapeau sur le coin de la cheminée. « Ah, tu vas pleurer, alors bonsoir. C'est pour cette représentation-là que tu m'avais fait venir. » Elle fit un pas afin de lui barrer la route et, tirant vivement un mouchoir de sa poche, s'essuya les yeux d'un geste brusque. Sa voix s'affermit sous l'effort de sa volonté et elle dit, interrompue par un chevrotement de douleur, « Non, je suis venue pour te donner une nouvelle politique, pour te donner le moyen de gagner 50 000 francs, ou même plus, si tu veux. » Il demanda, adouci tout à coup, « Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire ?» « J'ai surpris par hasard, hier soir, quelques mots de mon mari et de Laroche. Il ne se cachait pas beaucoup devant moi, d'ailleurs. Mais Walter recommandait au ministre de ne pas te mettre dans le secret, parce que tu dévoilerais tout. » Duroy avait reposé son chapeau sur une chaise. Il attendait, très attentif. « Alors, qu'est-ce qu'il y a ?»« Ils vont s'emparer du Maroc. » « Allons donc, j'ai déjeuné avec Laroche, qui m'a presque dicté les intentions du cabinet. »« Non, mon chéri, ils t'ont joué.
parce qu'ils ont peur qu'on connaisse leur combinaison. « Assieds-toi, » dit Georges, et il s'assit lui-même sur un fauteuil. Alors, elle attira par terre un petit tabouret et s'accroupit dessus, entre les jambes du jeune homme. Elle reprit d'une voix câline. « Comme je pense toujours à toi, je fais attention maintenant à tout ce qu'on chuchote autour de moi. » Et elle se mit doucement à lui expliquer comment elle avait deviné, depuis quelque temps, qu'on préparait quelque chose à son insu, qu'on se servait de lui en redoutant son concours. Elle disait « Tu sais, quand on aime, on devient rusé. » Enfin, la veille, elle avait compris. C'était une grosse affaire, une très grosse affaire, préparée dans l'ombre. Elle souriait maintenant, heureuse de son adresse. Elle s'exaltait, parlant en femme de financier, habituée à voir machiner les coups de bourse, les évolutions des valeurs, les accès de hausse et de baisse, ruinant en 2 heures de spéculation des milliers de petits bourgeois, de petits rentiers qui ont placé leurs économies sur des fonds garantis par des noms d'hommes honorés, respectés, hommes politiques ou hommes de banque. Elle répétait « Oh, c'est très fort, ce qu'ils ont fait, très fort. C'est Walter qui a tout mené d'ailleurs, et il s'y entend. Vraiment, c'est de premier ordre. » Il s'impatientait de ces préparations. « Voyons, dis vite. » Eh bien, voilà. L'expédition de Tanger était décidée entre eux dès le jour où Laroche a pris les affaires étrangères. Et peu à peu, ils ont racheté tout l'emprunt du Maroc, qui était tombé à 64 ou 5 francs. Ils l'ont racheté très habilement, par le moyen d'agents suspects, véreux, qui n'éveillaient aucune méfiance. Ils ont roulé même les Rothschild, qui s'étonnaient de voir toujours demander du Marocain. On leur a répondu en nommant les intermédiaires, tous tarés, tous à la côte. Ça a tranquillisé la grande banque. Et puis maintenant, on va faire l'expédition. Et dès que nous serons là-bas, l'État français garantira la dette. Nos amis auront gagné 50 ou 60 millions. Tu comprends l'affaire. Tu comprends aussi comme on a peur de tout le monde. Peur de la moindre indiscrétion. Elle avait appuyé sa tête sur le gilet du jeune homme et, les bras posés sur ses jambes, elle se serrait, se collait contre lui, sentant bien qu'elle l'intéressait à présent, prête à tout faire, à tout commettre pour une caresse, pour un sourire. Il demanda « Tu es bien sûre ?» Elle répondit avec confiance « Oh, je crois bien. » Il déclara « C'est très fort, en effet. Quant à ce salaud de Laroche, en voilà un que je repincerai. Oh, le gredin, qu'il prenne garde à lui. Sa carcasse de ministre me restera entre les doigts. » Puis il se remit à réfléchir, et il murmura « Il faudrait pourtant profiter de ça. »« Tu peux encore acheter de l'emprunt, » dit-elle. « Il n'est qu'à 72 francs. » Il reprit « Oui, mais je n'ai pas d'argent disponible. » Elle leva les yeux vers lui, des yeux pleins de supplication. « J'y ai pensé, mon chat, et si tu étais bien gentil, si tu m'aimais un peu, tu me laisserais t'en prêter ?» Il répondit brusquement, presque durement. « Quant à ça, non, par exemple. » Elle murmura d'une voix implorante. « Écoute, il y a une chose que tu peux faire sans emprunter de l'argent. Je voulais en acheter pour 10 000 francs de cet emprunt, moi, pour me créer une petite cassette. Eh bien, j'en prendrai pour 20 000. Tu te mets de moitié. Tu comprends bien que je ne vais pas rembourser ça à Walter. Il n'y a donc rien à payer pour le moment. Si ça réussit, tu gagnes 70 000 francs. Si ça ne réussit pas, tu me devras 10 000 francs que tu me payeras à ton gré. » Il dit encore « Non, je n'aime guère ces combinaisons-là. » Alors, elle raisonna pour le décider.
elle lui prouva qu'il engageait en réalité 10 000 francs sur parole, qu'il courait des risques, par conséquent qu'elle ne lui avançait rien puisque les déboursés étaient faits par la banque Walter. Elle lui démontra, en outre, que c'était lui qui avait mené, dans la vie française, toute la campagne politique, qui rendait possible cette affaire, qu'il serait bien naïf en n'en profitant pas. Il hésitait encore. Elle ajouta « Mais songe donc qu'en réalité, c'est Walter qui te les avance, ces 10 000 francs, et que tu lui as rendu des services qui valent plus que ça. » « Eh bien, soit, dit-il, je me mets de moitié avec toi. Si nous perdons, je te rembourserai 10 000 francs. » Elle fut si contente qu'elle se releva, saisit à deux mains sa tête et se mit à l'embrasser avidement. Il ne se défendit point d'abord, puis, comme elle s'enhardissait, l'étreignant et le dévorant de caresses, il songea que l'autre allait venir tout à l'heure, et que s'il faiblissait, il perdrait du temps et laisserait au bras de la vieille une ardeur qu'il valait mieux garder pour la jeune. Alors il la repoussa doucement. « Voyons, sois sage, dit-il. » Elle le regarda avec des yeux désolés. « Oh, Georges, je ne peux même plus t'embrasser. » Il répondit « Non, pas aujourd'hui. J'ai un peu de migraine et cela me fait mal. » Alors elle se rassit, docile, entre ses jambes. Elle demanda « Veux-tu venir dîner demain à la maison ? Quel plaisir tu me ferais !» Il hésita, puis n'osa point refuser. « Mais oui, certainement. »« Merci, mon chéri. » Elle frottait lentement sa joue sur la poitrine du jeune homme, d'un mouvement câlin et régulier, et un de ses longs cheveux noirs se prit dans le gilet. Elle s'en aperçut, et une idée folle lui traversa l'esprit, une de ces idées superstitieuses qui sont souvent toute la raison des femmes. Elle se mit à enrouler, tout doucement, ce cheveu autour du bouton. Puis elle en attacha un autre au bouton suivant, un autre encore à celui du dessus. À chaque bouton, elle en nouait un. Il allait les arracher tout à l'heure, en se levant. Il lui ferait mal. Quel bonheur! Et il emporterait quelque chose d'elle, sans le savoir. Il emporterait une petite mèche de sa chevelure dont il n'avait jamais demandé. C'était un lien par lequel elle l'attachait, un lien secret, invisible, un talisman qu'elle laissait sur lui. Sans le vouloir, il penserait à elle, il rêverait d'elle, il l'aimerait un peu plus. Le lendemain, il dit tout à coup « Il va falloir que je te quitte parce qu'on m'attend à la chambre pour la fin de la séance. Je ne puis manquer aujourd'hui. » Elle soupira « Oh, déjà ?» Puis résignée « Va, mon chéri, mais tu viendras dîner demain. » Et brusquement, elle s'écarta. Ce fut sur sa tête une douleur courte et vive, comme si on lui eût piqué la peau avec des aiguilles. Son cœur battait. Elle était contente d'avoir souffert un peu par lui. « Adieu, dit-elle. » Il la prit dans ses bras, avec un sourire compatissant, et lui baisa les yeux froidement. Mais elle, affolée par ce contact, murmura encore une fois « Déjà !» Et son regard suppliant montrait la chambre dont la porte était ouverte. Il l'éloigna de lui et, d'un ton pressé, « Il faut que je me sauve, je vais arriver en retard. » Alors, elle lui tendit ses lèvres, qu'il effleura à peine, et, lui ayant donné son ombrelle qu'elle oubliait, il reprit « Allons, allons, dépêchons-nous, il est plus de 3 heures. » Elle sortit devant lui, elle répétait « Demain, 7 heures ?» Il répondit « Demain, 7 heures. » Ils se séparèrent. Elle tourna à droite et lui à gauche. Duroy remonta jusqu'au boulevard extérieur, puis il redescendit le boulevard Malesherbes qu'il se mit à suivre à pas lents. En passant devant un pâtissier, il aperçut des marrons glacés dans une coupe de cristal, et il pensa « Je vais en rapporter une livre pour Clotilde. » Il acheta un sac de ces fruits sucrés qu'elle aimait à la folie.
À 4 heures, il était rentré pour attendre sa jeune maîtresse. Elle vint un peu en retard parce que son mari était arrivé pour 8 jours. Elle demanda « Peux-tu venir dîner demain? Il serait enchanté de te voir. » « Non, je dîne chez le patron. Nous avons un tas de combinaisons politiques et financières qui nous occupent. » Elle avait enlevé son chapeau. Elle ôtait maintenant son corsage qui la serrait trop. Il lui montra le sac sur la cheminée. « Je t'ai apporté des marrons glacés. » Elle battit des mains. « Quelle chance! Comme tu es mignon !» Elle les prit, en goûta un et déclara « Ils sont délicieux. Je sens que je n'en laisserai pas un seul. » Puis elle ajouta, en regardant Georges avec une gaieté sensuelle, « Tu caresses donc tous mes vices ?» Elle mangeait lentement les marrons et jetait sans cesse un coup d'œil au fond du sac, comme pour voir s'il en restait toujours. Elle dit « Tiens, assieds-toi dans le fauteuil, je vais m'accroupir entre tes jambes pour grignoter mes bonbons. Je serai très bien. » Il sourit, s'assit et la prit entre ses cuisses ouvertes, comme il tenait tout à l'heure Madame Walter. Elle levait la tête vers lui pour lui parler et disait, la bouche pleine, « Tu ne sais pas, mon chéri, j'ai rêvé de toi. J'ai rêvé que nous faisions un grand voyage, tous les deux, sur un chameau. Il avait 2 bosses. Nous étions à cheval, chacun sur une bosse. Et nous traversions le désert. Nous avions emporté des sandwichs dans un papier et du vin dans une bouteille. Et nous faisions la dînette sur nos bosses. Mais ça m'ennuyait, parce que nous ne pouvions pas faire autre chose. Nous étions trop loin l'un de l'autre, et moi je voulais descendre. » Il répondit « Moi aussi, je veux descendre. » Il riait, s'amusant de l'histoire. Il la poussait à dire des bêtises, à bavarder, à raconter tous ces enfantillages, toutes ces niaiseries tendres que débitent les amoureux. Ces gamineries qu'il trouvait gentilles dans la bouche de Madame de Marelle l'auraient exaspéré dans celle de Madame Walter. Clotilde l'appelait aussi « mon chéri »,« mon petit »,« mon chat ». Ces mots lui semblaient doux et caressants. Dit par l'autre tout à l'heure, il l'irritait et l'écœurait, car les paroles d'amour, qui sont toujours les mêmes, prennent le goût des lèvres dont elles sortent. Mais il pensait, tout en s'égayant de ses folies, aux 70 000 francs qu'il allait gagner, et brusquement, il arrêta avec 2 petits coups de doigt sur la tête le verbiage de son ami. « Écoute, ma chatte, je vais te charger d'une commission pour ton mari. Dis-lui de ma part d'acheter demain pour 10 000 francs d'emprunt du Maroc, qui est à 72, et je lui promets qu'il aura gagné de 60 à 80 000 francs avant 3 mois. Recommande-lui le silence absolu. Dis-lui de ma part que l'expédition de Tanger est décidée et que l'État français va garantir la dette marocaine. Mais ne te coupe pas avec d'autres. C'est un secret d'État que je te confie là. » Elle l'écoutait, sérieuse. Elle murmura « Je te remercie. Je préviendrai mon mari dès ce soir. Tu peux compter sur lui. Il ne parlera pas. C'est un homme très sûr. Il n'y a aucun danger. » Mais elle avait mangé tous les marrons. Elle écrasa le sac entre ses mains et le jeta dans la cheminée. Puis elle dit « Allons nous coucher ?» Et sans se lever, elle commença à déboutonner le gilet de Georges. Tout à coup, elle s'arrêta et, tirant entre 2 doigts un long cheveu pris dans une boutonnière, elle se mit à rire. « Tiens, tu as emporté un cheveu de Madeleine. En voilà un mari fidèle. » Puis, redevenue sérieuse, elle examina longuement sur sa main l'imperceptible fil qu'elle avait trouvé, et elle murmura « Ce n'est pas de Madeleine, il est brun. » Il sourit. « Il vient probablement de la femme de chambre. » Mais elle inspectait le gilet avec une attention de policier, et elle cueillit un second cheveu enroulé autour d'un bouton. Puis elle en aperçut un 3e, et pâlie, tremblant un peu, elle s'écria « Oh, tu as couché avec une femme qui t'a mis des cheveux à tous tes boutons !»
Il s'étonnait, il balbutiait. « Mais non, tu es folle !» Soudain, il se rappela, comprit, se troubla d'abord, puis nia en ricanant, pas fâché au fond qu'elle le soupçonnât d'avoir des bonnes fortunes. Elle cherchait toujours, et toujours trouvait des cheveux qu'elle déroulait d'un mouvement rapide et jetait ensuite sur le tapis. Elle avait deviné, avec son instinct rusé de femme, et elle balbutiait, furieuse, rageant et prête à pleurer. « Elle t'aime, celle-là, et elle a voulu te faire emporter quelque chose d'elle. Oh, que tu es traître !» Mais elle poussa un cri strident de joie nerveuse. « Oh, oh, c'est une vieille. Voilà un cheveu blanc. Ah oui, tu prends des vieilles maintenant? Est-ce qu'elle te paye, dis? Est-ce qu'elle te paye? Ah, tu en es aux vieilles femmes. Alors tu n'as plus besoin de moi. Garde l'autre. » Elle se leva, courut à son corsage, jeté sur une chaise, et le remit rapidement. Il voulait la retenir, honteux et balbutiant. « Mais non, Claude, tu es stupide, je ne sais pas ce que c'est. Écoute, reste, voyons, reste. » Elle répétait « Garde ta vieille femme, garde-la, fais-toi faire une bague avec ses cheveux blancs, tu en as assez pour ça ?» Avec des gestes brusques et prompts, elle s'était habillée, recoiffée et voilée. Et comme il voulait la saisir, elle lui lança à toute volée un soufflet par la figure. Pendant qu'il demeurait étourdi, elle ouvrit la porte et s'enfuit. Dès qu'il fut seul, une rage furieuse le saisit contre cette vieille rosse de mère Walter. Ah, il allait l'envoyer coucher, celle-là, et durement. Il bassina avec de l'eau sa joue rouge, puis il sortit à son tour, en méditant sa vengeance. Cette fois, il ne lui pardonnerait point. Ah, mais non! Il descendit jusqu'au boulevard, et, flânant, s'arrêta devant la boutique d'un bijoutier pour regarder un chronomètre dont il avait envie depuis longtemps, et qui valait 1800 francs. Il pensa, tout à coup, avec une secousse de joie au cœur, « Si je gagne mes 70 000 francs, je pourrais me le payer. » Et il se mit à rêver à toutes les choses qu'il ferait avec ses 70 000 francs. D'abord, il serait nommé député, et puis il achèterait son chronomètre, et puis il jouerait à la bourse, et puis encore, et puis encore. Il ne voulait pas entrer au journal, préférant causer avec Madeleine avant de revoir Walter et d'écrire son article. Et il se mit en route pour revenir chez lui. Il atteignait la rue Drouot quand il s'arrêta net. Il avait oublié de prendre des nouvelles du comte de Vaudrec, qui demeurait chaussée d'Antin. Il revint donc, flânant toujours, pensant à 1000 choses, dans une songerie heureuse, à des choses douces, à des choses bonnes, à la fortune prochaine, et aussi à cette crapule de la Roche et à cette vieille teigne de patronne. Il ne s'inquiétait point, d'ailleurs, de la colère de Clotilde, sachant bien qu'elle pardonnait vite. Quand il demanda au concierge de la maison où demeurait le comte de Vaudrec « Comment va monsieur de Vaudrec? On m'a appris qu'il était souffrant ces jours derniers. » L'homme répondit « Monsieur le comte est très mal, monsieur. On croit qu'il ne passera pas la nuit. La goutte est remontée au cœur. » Du roi demeura tellement effaré qu'il ne savait plus ce qu'il devait faire. Vaudrec mourant. Des idées confuses passaient en lui, nombreuses, troublantes, qu'il n'osait point s'avouer à lui-même. Il balbutia « Merci, je reviendrai », sans comprendre ce qu'il disait. Puis il sauta dans un fiacre et se fit conduire chez lui. Sa femme était rentrée. Il pénétra dans sa chambre, essoufflé, et lui annonça tout de suite « Tu ne sais pas, Vaudrec est mourant. » Elle était assise et lisait une lettre. Elle leva les yeux et, 3 fois de suite, répéta « Hein? Tu dis? Je te dis que Vaudrec est mourant d'une attaque de goutte remontée au cœur. » Puis il ajouta « Qu'est-ce que tu comptes faire ?» Elle s'était dressée, livide, les joues secouées d'un tremblement nerveux,
Puis elle se mit à pleurer affreusement, en cachant sa figure dans ses mains. Elle demeurait debout, secouée par des sanglots, déchirée par le chagrin. Mais soudain, elle dompta sa douleur, et s'essuyant les yeux, « J'y vais. Ne t'occupe pas de moi. Je ne sais pas à quelle heure je reviendrai. Ne m'attends point. » Il répondit, « Très bien, va. » Ils se serrèrent la main, et elle partit si vite qu'elle oublia de prendre ses gants. Georges, ayant dîné seul, se mit à écrire son article. Il le fit exactement selon les intentions du ministre, laissant entendre au lecteur que l'expédition du Maroc n'aurait pas lieu. Puis il le porta au journal, causa quelques instants avec le patron, et repartit en fumant, le cœur léger, sans qu'il comprît pourquoi. Sa femme n'était pas rentrée. Il se coucha et s'endormit. Madeleine revint vers minuit. Georges, réveillé brusquement, s'était assis dans son lit. Il demanda « Eh bien ?» Il ne l'avait jamais vue si pâle et si émue. Elle murmura « Il est mort. »« Ah, et il ne t'a rien dit ?»« Rien. Il avait perdu connaissance quand je suis arrivé. » Georges songeait. Des questions lui venaient aux lèvres qu'il n'osait point faire. « Couche-toi, dit-il. » Elle se déshabilla rapidement, puis se glissa auprès de lui. Il reprit « Avait-il des parents à son lit de mort ? Rien qu'un neveu. » « Ah, le voyait-il souvent, ce neveu ? » ?»« Jamais. Il ne s'était point rencontré depuis 10 ans. » »« Avait-il d'autres parents ? » ?»« Non, je ne crois pas. » »« Alors, c'est ce neveu qui doit hériter ? » ?»« Je ne sais pas. » »« Et il était très riche, Vaudrec. »« Oui, très riche. Sais-tu ce qu'il avait, à peu près ? » ?»« Non, pas au juste. 1 ou 2 millions, peut-être. » Il ne dit plus rien. Elle souffla la bougie, et ils demeurèrent étendus, côte à côte, dans la nuit, silencieux, éveillés et songeants. Il n'avait plus envie de dormir. Il trouvait maigres maintenant les 70 000 francs promis par Madame Walter. Soudain, il crut que Madeleine pleurait. Il demanda pour s'en assurer. « Dors-tu ? » ?»« Non. » Elle avait la voix mouillée et tremblante. Il reprit. « J'ai oublié de te dire tantôt que ton ministre nous a fichus dedans. »« Comment ça ?» Et il lui conta tout au long, avec tous les détails, la combinaison préparée entre Laroche et Walter. Quand il eut fini, elle demanda « Comment sais-tu ça ?» Il répondit « Tu me permettras de ne point te le dire. Tu as tes procédés d'information que je ne pénètre point, j'ai les miens que je désire garder. Je réponds en tout cas de l'exactitude de mes renseignements. » Alors elle murmura « Oui, c'est possible. Je me doutais qu'il faisait quelque chose sans nous. » Mais Georges, que le sommeil ne gagnait pas, s'était rapproché de sa femme et, doucement, il lui baisa l'oreille. Elle le repoussa avec vivacité. « Je t'en prie, laisse-moi tranquille, n'est-ce pas ? Je ne suis point d'humeur à batifoler. » Il se retourna, résigné, vers le mur, et, ayant fermé les yeux, il finit par s'endormir. Chapitre 6. L'église était tendue de noir, et sur le portail, un grand écusson coiffé d'une couronne annonçait aux passants qu'on enterrait un gentilhomme. La cérémonie venait de finir, les assistants s'en allaient lentement, défilant devant le cercueil et devant le neveu du comte de Vaudrec, qui serrait les mains et rendait les saluts. Quand Georges Duroy et sa femme furent sortis, ils se mirent à marcher côte à côte pour rentrer chez eux. Ils se taisaient, préoccupés.
Enfin, Georges prononça, comme se parlant à lui-même, « Vraiment, c'est bien étonnant. » Madeleine demanda, « Quoi donc, mon ami ? » « Que Vaudrec ne nous ait rien laissé. » Elle rougit brusquement, comme si un voile rose se fût étendu tout à coup sur sa peau blanche, en montant de la gorge au visage, et elle dit « Pourquoi nous aurait-il laissé quelque chose ? Il n'y avait aucune raison pour ça. » Puis, après quelques instants de silence, elle reprit « Il existe peut-être un testament chez un notaire. Nous ne saurions rien encore ?» Il réfléchit, puis murmura « Oui, c'est probable, car enfin, c'était notre meilleur ami à tous les deux. Il dînait 2 fois par semaine à la maison, il venait à tout moment. Il était chez lui, chez nous, tout à fait chez lui. Il t'aimait comme un père, et il n'avait pas de famille, pas d'enfants, pas de frères ni de sœurs, rien qu'un neveu, un neveu éloigné. Oui, il doit y avoir un testament. Je ne tiendrai pas à grand-chose, un souvenir, pour prouver qu'il a pensé à nous, qu'il nous aimait, qu'il reconnaissait l'affection que nous avions pour lui. Il nous devait bien une marque d'amitié. » Elle dit, d'un air pensif et indifférent, « C'est possible, en effet, qu'il y ait un testament. » Comme ils rentraient chez eux, le domestique présenta une lettre à Madeleine. Elle l'ouvrit, puis l'attendit à son mari. Étude de maître Lamaneur, notaire, 17 rue des Vosges. Madame, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien passer à mon étude de 2 heures à 4 heures, mardi, mercredi ou jeudi, pour affaires qui vous concernent. Recevez, etc. Lamaneur. Georges avait rougi à son tour. Ça doit être ça. C'est drôle que ce soit toi qui l'appelle, et non moi, qui suis légalement le chef de famille. Elle ne répondit point d'abord, puis, après une courte réflexion, « Veux-tu que nous y allions tout à l'heure ?»« Oui, je veux bien. » Ils se mirent en route dès qu'ils eurent déjeuné. Lorsqu'ils entrèrent dans l'étude de maître Lamaneur, le premier clerc se leva avec un empressement marqué et les fit pénétrer chez son patron. Le notaire était un petit homme, tout rond, rond de partout. Sa tête avait l'air d'une boule clouée sur une autre boule, que portaient 2 jambes si petites, si courtes, qu'elles ressemblaient aussi presque à des boules. Il salua, indiqua des sièges, et dit en se tournant vers Madeleine, « Madame, je vous ai appelé afin de vous donner connaissance du testament du comte de Vaudrec qui vous concerne. » Georges ne put se tenir de murmurer « Je m'en étais douté. » Le notaire ajouta « Je vais vous communiquer cette pièce, très courte d'ailleurs. » Il atteignit un papier dans un carton devant lui et lut « Je sous-signé Paul-Émile Cyprien Gontran, comte de Vaudrec, saint de corps et d'esprit, exprime ici mes dernières volontés. La mort pouvant nous emporter à tout moment, je veux prendre, en prévision de son atteinte, la précaution d'écrire mon testament qui sera déposé chez maître Lamaneur. N'ayant pas d'héritier direct, je lègue toute ma fortune, composée de valeurs de bourse pour 600 000 francs et de biens-fonds pour 500 000 francs environ, à Madame Claire Madeleine Duroy, sans aucune charge ou condition. Je la prie d'accepter ce don d'un ami mort, comme preuve d'une affection dévouée, profonde et respectueuse. » Le notaire ajouta « C'est tout. Cette pièce est datée du mois d'août dernier et a remplacé un document de même nature fait il y a 2 ans au nom de Madame Claire Madeleine Forestier. J'ai ce premier testament qui pourrait prouver, en cas de contestation de la part de la famille, que la volonté de monsieur le comte de Vaudrec n'a pas varié. » Madeleine, très pâle, regardait ses pieds. Georges, nerveux, roulait entre ses doigts le bout de sa moustache. Le notaire reprit, après un moment de silence, «
Il est bien entendu, monsieur, que madame ne peut accepter ce legs sans votre consentement. » Duroy se leva et, d'un ton sec, « Je demande le temps de réfléchir. » Le notaire, qui souriait, s'inclina et, d'une voix aimable, « Je comprends le scrupule qui vous fait hésiter, monsieur. Je dois ajouter que le neveu de monsieur Vaudrec, qui a pris connaissance ce matin même des dernières intentions de son oncle, se déclare prêt à les respecter si on lui abandonne une somme de 100 000 francs. À mon avis, le testament est inattaquable, mais un procès ferait du bruit qu'il vous conviendra peut-être d'éviter. Le monde a souvent des jugements malveillants. Dans tous les cas, pourrez-vous me faire connaître votre réponse sur tous les points avant samedi? » Georges s'inclina. « Oui, monsieur. » Puis il salua avec cérémonie, fit passer sa femme, demeurée muette, et il sortit d'un air tellement roide que le notaire ne souriait plus. Dès qu'ils furent rentrés chez eux, Duroy ferma brusquement la porte et, jetant son chapeau sur le lit, « Tu as été la maîtresse de Vaudrec. » Madeleine, qui enlevait son voile, se retourna d'une secousse. « Moi? Oh! Oui, toi. On ne laisse pas toute sa fortune à une femme sans que... » Elle était devenue tremblante et ne parvenait point à ôter les épingles qui retenaient le tissu transparent. Après un moment de réflexion, elle balbutia d'une voix agitée. « Voyons, voyons, tu es fou, tu es... Est-ce que toi-même, tout à l'heure, tu n'espérais pas qu'il te laisserait quelque chose ?» Georges restait debout, près d'elle, suivant toutes ses émotions, comme un magistrat qui cherche à surprendre les moindres défaillances d'un prévenu. Il prononça, en insistant sur chaque mot, « Oui, il pouvait me laisser quelque chose, à moi ton mari, à moi son ami, entends-tu? Mais pas à toi son ami, à toi ma femme. La distinction est capitale, essentielle, au point de vue des convenances et de l'opinion publique. » Madeleine, à son tour, le regardait fixement dans la transparence des yeux, d'une façon profonde et singulière, comme pour y lire quelque chose, comme pour y découvrir cet inconnu de l'être qu'on ne pénètre jamais et qu'on peut à peine entrevoir en des secondes rapides, en ces moments de non-garde ou d'abandon ou d'inattention, qui sont comme des portes laissées entr'ouvertes sur les mystérieux dedans de l'esprit. Et elle articula lentement. « Il me semble pourtant que si, qu'on eût trouvé au moins aussi étrange un legs de cette importance, de lui à toi. » Il demanda brusquement. « Pourquoi ça ?» Elle dit. « Parce que... » Elle hésita, puis reprit. « Parce que tu es mon mari, que tu ne le connais en somme que depuis peu, parce que je suis son ami depuis très longtemps, moi. Parce que son premier testament, fait du vivant de forestier, était déjà en ma faveur. » Georges s'était mis à marcher à grands pas. Il déclara « Tu ne peux pas accepter ça. » Elle répondit avec indifférence « Parfaitement. Alors ce n'est pas la peine d'attendre à samedi. Nous pouvons faire prévenir tout de suite maître Lamaneur. » Il s'arrêta en face d'elle, et ils demeurèrent de nouveau quelques instants, les yeux dans les yeux, s'efforçant d'aller jusqu'à l'impénétrable secret de leur cœur, de se sonder jusqu'au vif de la pensée. Ils tâchaient de se voir à nu la conscience en une interrogation ardente et muette. Lutte intime de deux êtres qui, vivant côte à côte, s'ignorent toujours, se soupçonnent, se flairent, se guettent, mais ne se connaissent pas jusqu'au fond vaseux de l'âme. Et brusquement, il lui murmura dans le visage, à voix basse, « Allons, avoue que tu étais la maîtresse de Vaudrec. » Elle haussa les épaules. « Tu es stupide. Vaudrec avait beaucoup d'affection pour moi. Beaucoup, mais rien de plus. Jamais. » Il frappa du pied. « Tu mens, ce n'est pas possible.
Elle répondit tranquillement « C'est comme ça, pourtant ». Il se remit à marcher, puis s'arrêtant encore « Explique-moi alors, pourquoi il te laisse toute sa fortune, à toi ?» Elle le fit avec un air nonchalant et désintéressé. « C'est tout simple. Comme tu le disais tantôt, il n'avait que nous d'amis, ou plutôt que moi, car il m'a connu enfant. Ma mère était dame de compagnie chez des parents à lui. Il venait sans cesse ici, et comme il n'avait pas d'héritier naturel, il a pensé à moi. Qu'il ait eu un peu d'amour pour moi, c'est possible. Mais quelle est la femme qui n'a jamais été aimée ainsi ? Que cette tendresse cachée, secrète, ait mis mon nom sous sa plume quand il a pensé à prendre des dispositions dernières. Pourquoi pas ? Il m'apportait des fleurs chaque lundi. Tu ne t'en étonnais nullement. Il ne t'en donnait point à toi, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, il me donne sa fortune par la même raison et parce qu'il n'a personne à qui l'offrir. Il serait au contraire extrêmement surprenant qu'il te l'eût laissé. Pourquoi ? Que lui es-tu ? Elle parlait avec tant de naturel et de tranquillité que Georges hésitait. Il reprit « C'est égal, nous ne pouvons accepter cet héritage dans ces conditions. Ce serait d'un effet déplorable. Tout le monde croirait la chose, tout le monde en jaserait et rirait de moi. Les confrères sont déjà trop disposés à me jalouser et à m'attaquer. Je dois avoir plus que personne le souci de mon honneur et le soin de ma réputation. Il m'est impossible d'admettre et de permettre que ma femme accepte un legs de cette nature d'un homme que la rumeur publique lui a déjà prêté pour amant. Forestier aurait peut-être toléré cela, lui, mais moi, non. » Elle murmura avec douceur « Eh bien, mon ami, n'acceptons pas. Ce sera 1 million de moins dans notre poche. Voilà tout. » Il marchait toujours, et il se mit à penser tout haut, parlant pour sa femme sans s'adresser à elle. « Eh bien, oui, 1 million, tant pis. Il n'a pas compris en testant quelle faute de tact, quel oubli des convenances il commettait. Il n'a pas vu dans quelle position fausse, ridicule, il allait me mettre. Tout est affaire de nuances dans la vie. Il fallait qu'il m'en laissât la moitié. Ça arrangeait tout. » Il s'assit, croisa ses jambes et se mit à rouler le bout de ses moustaches, comme il faisait aux heures d'ennui, d'inquiétude et de réflexion difficile. Madeleine prit une tapisserie à laquelle elle travaillait de temps en temps, et elle dit, en choisissant ses laines, « Moi, je n'ai qu'à me taire, c'est à toi de réfléchir. » Il fut longtemps sans répondre, puis il prononça, en hésitant, « Le monde ne comprendra jamais, et que Vaudrec ait fait de toi son unique héritière, et que j'ai admis cela, moi. Recevoir cette fortune de cette façon, ce serait avouer de ta part une liaison coupable, et de la mienne une complaisance infâme. Comprends-tu comment on interpréterait notre acceptation ? Il faudrait trouver un biais, un moyen adroit de pallier la chose. Il faudrait laisser entendre, par exemple, qu'il a partagé entre nous cette fortune, en donnant la moitié au mari, la moitié à la femme. » Elle demanda « Je ne vois pas comment cela pourrait se faire, puisque le testament est formel. » Il répondit « Oh, c'est bien simple. Tu pourrais me laisser la moitié de l'héritage, par donation entre vifs. Nous n'avons pas d'enfants, c'est donc possible. De cette façon, on fermerait la bouche à la malignité publique. » Elle répliqua, un peu impatiente, « Je ne vois pas non plus comment on fermerait la bouche à la malignité publique, puisque l'acte est là, signé par Vaudrec. » Il reprit avec colère, « Avons-nous besoin de le montrer et de l'afficher sur les murs ? Tu es stupide à la fin. Nous dirons que le comte de Vaudrec nous a laissé sa fortune par moitié. Voilà. Or, tu ne peux accepter ce legs sans mon autorisation. Je te la donne, à la seule condition d'un partage qui m'empêchera de devenir la risée du monde. » Elle le regarda encore d'un regard perçant. « Comme tu voudras, je suis prête. »
Alors il se leva et se remit à marcher. Il paraissait hésiter de nouveau, et il évitait maintenant l'œil pénétrant de sa femme. Il disait « Non, décidément non. Peut-être vaut-il mieux y renoncer tout à fait. C'est plus digne, plus correct, plus honorable. Pourtant, de cette façon, on n'aurait rien à supposer, absolument rien. Les gens les plus scrupuleux ne pourraient que s'incliner. » Il s'arrêta devant Madeleine. « Eh bien, si tu veux, ma chérie, je vais retourner tout seul chez maître Lamaneur pour le consulter et lui expliquer la chose. Je lui dirai mon scrupule et j'ajouterai que nous nous sommes arrêtés à l'idée d'un partage, par convenance, pour qu'on ne puisse pas jaboter. Du moment que j'accepte la moitié de cet héritage, il est bien évident que personne n'a plus le droit de sourire. C'est dire hautement « ma femme accepte parce que j'accepte ». Moi, son mari, qui suis juge de ce qu'elle peut faire sans se compromettre. Autrement, ça aurait fait scandale. » Madeleine murmura simplement « Comme tu voudras ». Il recommença à parler avec abondance. « Oui, c'est clair comme le jour, avec cet arrangement de la séparation par moitié. Nous héritons d'un ami qui n'a pas voulu établir de différence entre nous, qui n'a pas voulu faire la distinction, qui n'a pas voulu avoir l'air de dire « je préfère l'un ou l'autre après ma mort, comme je l'ai préféré pendant ma vie. Il aimait mieux la femme, bien entendu. Mais en laissant sa fortune à l'un comme à l'autre, il a voulu exprimer nettement que sa préférence était toute platonique. Et sois certaine que s'il y avait songé, c'est ce qu'il aurait fait. Il n'a pas réfléchi, il n'a pas prévu les conséquences. Comme tu le disais fort bien tout à l'heure, c'est à toi qu'il offrait des fleurs chaque semaine, c'est à toi qu'il a voulu laisser son dernier souvenir. Sans se rendre compte, elle l'arrêta avec une nuance d'irritation. « C'est entendu, j'ai compris. Tu n'as pas besoin de tant d'explications. Va tout de suite chez le notaire. » Il balbutia, rougissant. « Tu as raison, j'y vais. » Il prit son chapeau, puis, au moment de sortir, « Je vais tâcher d'arranger la difficulté du neveu pour 50 000 francs, n'est-ce pas ?» Elle répondit avec hauteur. « Non, donne-lui les 100 000 francs qu'il demande, et prends-les sur ma part si tu veux. » Il murmura, honteux soudain. « Ah mais non, nous partagerons. En laissant 50 000 francs chacun, il nous reste encore 1 million net. » Puis il ajouta « À tout à l'heure, ma petite Mad. » Et il alla expliquer au notaire la combinaison qu'il prétendit imaginer par sa femme. Ils signèrent le lendemain une donation entre vifs de 500 000 francs que Madeleine Duroy abandonnait à son mari. Puis, en sortant de l'étude, comme il faisait beau, Georges proposa de descendre à pied jusqu'au boulevard. Il se montrait gentil, plein de soins, d'égards, de tendresse. Il riait, heureux de tout, tandis qu'elle demeurait songeuse et un peu sévère. C'était un jour d'automne, assez froid. La foule semblait pressée et marchait à pas rapides. Duroy conduisit sa femme devant la boutique où il avait regardé si souvent le chronomètre désiré. « Veux-tu que je t'offre un bijou ?» dit-il. Elle murmura avec indifférence. « Comme il te plaira. » Ils entrèrent. Il demanda « Que préfères-tu, un collier, un bracelet ou des boucles d'oreilles ?» La vue des bibelots d'or et des pierres fines emportait sa froideur voulue, et elle parcourait d'un œil allumé et curieux les vitrines pleines de joyaux. Et soudain, émue par un désir, « Voilà un bien joli bracelet. » C'était une chaîne d'une forme bizarre, dont chaque anneau portait une pierre différente. Georges demanda « Combien ce bracelet ?» Le joaillier répondit « 3 000 francs, monsieur. » « Si vous me le laissez à 2005, c'est une affaire entendue. » L'homme hésita, puis répondit « Non, monsieur, c'est impossible. » Duroy reprit « Tenez, vous ajouterez ce chronomètre pour 1 500 francs, cela fait 4 000 que je payerai comptant. Est-ce dit? Si vous ne voulez pas, je vais ailleurs. » Le bijoutier, perplexe, finit par accepter.
Eh bien, chouette, monsieur. Et le journaliste, après avoir donné son adresse, ajouta « Vous ferez graver sur le chronomètre mes initiales GRC en lettres enlacées au-dessous d'une couronne de baron. » Madeleine, surprise, se mit à sourire, et quand ils sortirent, elle prit son bras avec une certaine tendresse. Elle le trouvait vraiment adroit et fort. Maintenant qu'il avait des rentes, il lui fallait un titre, c'était juste. Le marchand les saluait. « Vous pouvez compter sur moi, ce sera prêt pour jeudi, monsieur le baron. » Et ils passèrent devant le vaudeville. On y jouait une pièce nouvelle. « Si tu veux, dit-il, nous irons ce soir au théâtre. Tâchons d'avoir une loge. » Ils trouvèrent une loge et la prirent. Il ajouta « Si nous dînions au cabaret ?»« Ah oui, je veux bien. » Il était heureux comme un souverain et cherchait ce qu'il pourrait bien faire encore. « Si nous allions chercher Madame de Marelle pour passer la soirée avec nous. Son mari est ici, m'a-t-on dit. Je serais enchanté de lui serrer la main. » Ils y allèrent. Georges, qui redoutait un peu la première rencontre avec sa maîtresse, n'était point fâché que sa femme fût présente pour éviter toute explication. Mais Clotilde parut ne se souvenir de rien et força même son mari à accepter l'invitation. Le dîner fut gai et la soirée charmante. Georges et Madeleine rentrèrent tard. Le gaz était éteint. Pour éclairer les marches, le journaliste enflammait de temps en temps une allumette bougie. En arrivant sur le palier du premier étage, la flamme subite, éclatant sous le frottement, fit surgir dans la glace leurs deux figures illuminées au milieu des ténèbres de l'escalier. Ils avaient l'air de fantômes apparus et prêts à s'évanouir dans la nuit. Duroy leva la main pour bien éclairer leurs images, et il dit, avec un rire de triomphe, « Voilà des millionnaires qui passent. » Chapitre 7. Depuis 2 mois, la conquête du Maroc était accomplie. La France, maîtresse de Tanger, possédait toute la côte africaine de la Méditerranée, jusqu'à la régence de Tripoli, et elle avait garanti la dette du nouveau pays annexé. On disait que 2 ministres gagnaient là une 20aine de millions, et on citait presque tout haut Laroche-Mathieu. Quant à Walter, personne dans Paris n'ignorait qu'il avait fait coup double et encaissé de 30 à 40 millions sur l'emprunt, et de 8 à 10 millions sur des mines de cuivre et de fer, ainsi que sur d'immenses terrains achetés pour rien avant la conquête et revendus le lendemain de l'occupation française à des compagnies de colonisation. Il était devenu, en quelques jours, un des maîtres du monde, un de ces financiers omnipotents, plus forts que des rois, qui font courber les têtes, balbutier les bouches et sortir tout ce qu'il y a de bassesse, de lâcheté et d'envie au fond du cœur humain. Il n'était plus le juif Walter, patron d'une banque louche, directeur d'un journal suspect, député soupçonné de tripotage véreux. Il était Monsieur Walter, le riche israélite. Il le voulut montrer. Sachant la gêne du prince de Karlsbourg, qui possédait un des plus beaux hôtels de la rue du Faubourg Saint-Honoré, avec jardin sur les Champs-Élysées, il lui proposa d'acheter en 24 heures cet immeuble avec ses meubles sans changer de place un fauteuil. Il en offrait 3 millions. Le prince, tenté par la somme, accepta. Le lendemain, Walter s'installait dans son nouveau domicile. Alors, il eut une autre idée. Une véritable idée de conquérant qui veut prendre Paris, une idée à la Bonaparte. Toute la ville allait voir en ce moment un grand tableau du peintre hongrois Karl Markovitch, exposé chez l'expert Jacques le Noble et représentant le Christ marchant sur les flots. Les critiques d'art, enthousiasmés, déclaraient cette toile le plus magnifique chef-d'œuvre du siècle. Walter l'acheta 500 000 francs et l'enleva.
coupant ainsi du jour au lendemain le courant établi de la curiosité publique et forçant Paris entier à parler de lui pour l'envier, le blâmer ou l'approuver. Puis il fit annoncer par les journaux qu'il inviterait tous les gens connus dans la société parisienne à contempler, chez lui, un soir, l'œuvre magistrale du maître étranger, afin qu'on ne pût pas dire qu'il avait séquestré une œuvre d'art. Sa maison serait ouverte, y viendrait qui voudrait, il suffirait de montrer à la porte la lettre de convocation. Elle était rédigée ainsi: « Monsieur et Madame Walter vous prient de leur faire l'honneur de venir voir chez eux, le 30 décembre, de 9h à minuit, la toile de Karl Markovitch, Jésus marchant sur les flots, éclairée à la lumière électrique. » Puis, en post-scriptum, en toutes petites lettres, on pouvait lire « On dansera après minuit ». Donc, ceux qui voudraient rester resteraient, et parmi ceux-là, les Walter recruteraient leur connaissance du lendemain. Les autres regarderaient la toile, l'hôtel et les propriétaires, avec une curiosité mondaine, insolente ou indifférente, puis s'en iraient comme ils étaient venus, et le père Walter savait bien qu'ils reviendraient plus tard, comme ils étaient allés chez ses frères israélites, devenus riches comme lui. Il fallait d'abord qu'ils entrassent dans sa maison tous les panés titrés qu'on cite dans les feuilles, et ils y entreraient pour voir la figure d'un homme qui a gagné 50 millions en 6 semaines. Ils y entreraient aussi pour voir et compter ceux qui viendraient là. Ils y entreraient encore parce qu'il avait eu le bon goût et l'adresse de les appeler à admirer un tableau chrétien chez lui, fils d'Israël. Il semblait leur dire: « Voyez, j'ai payé 500 000 francs le chef-d'œuvre religieux de Markovitch, Jésus marchant sur les flots. Et ce chef-d'œuvre demeurera chez moi, sous mes yeux, toujours, dans la maison du juif Walter. » Dans le monde des duchesses et du jockey, on avait beaucoup discuté cette invitation qui n'engageait à rien, en somme. On irait là comme on allait voir des aquarelles chez Monsieur Petit. Les Walter possédaient un chef-d'œuvre. Ils ouvraient leurs portes un soir pour que tout le monde pût l'admirer. Rien de mieux. La vie française, depuis 15 jours, faisait chaque matin un écho sur cette soirée du 30 décembre et s'efforçait d'allumer la curiosité publique. Duroy rageait du triomphe du patron. Il s'était cru riche avec les 500 000 francs extorqués à sa femme, et maintenant il se jugeait pauvre, affreusement pauvre, en comparant sa piètre fortune à la pluie de millions tombés autour de lui sans qu'il eût su en rien ramasser. Sa colère envieuse augmentait chaque jour. Il en voulait à tout le monde, au Walter, qui n'avait plus été voir chez eux, à sa femme qui, trompée par la roche, lui avait déconseillé de prendre des fonds marocains, et il en voulait surtout au ministre qui l'avait joué, qui s'était servi de lui et qui dînait à sa table 2 fois par semaine. Georges lui servait de secrétaire, d'agent, de porte-plume, et quand il écrivait sous sa dictée, il se sentait des envies folles d'étrangler ce bellâtre triomphant. Comme ministre, Laroche avait le succès modeste, et pour garder son portefeuille, il ne laissait point deviner qu'il était gonflé d'or. Mais Duroy le sentait, cet or, dans la parole plus hautaine de l'avocat parvenu, dans son geste plus insolent, dans ses affirmations plus hardies, dans sa confiance en lui, complète. Laroche régnait maintenant dans la maison du roi, ayant pris la place et les jours du comte de Vaudrec et parlant aux domestiques, ainsi qu'aurait fait un second maître. Georges le tolérait en frémissant, comme un chien qui veut mordre et n'ose pas, mais il était souvent dur et brutal pour Madeleine, qui haussait les épaules et le traitait en enfant maladroit. Elle s'étonnait d'ailleurs de sa constante mauvaise humeur et répétait « Je ne te comprends pas, tu es toujours à te plaindre. »
ta position est pourtant superbe. » Il tournait le dos et ne répondait rien. Il avait déclaré d'abord qu'il n'irait point à la fête du patron et qu'il ne voulait plus mettre les pieds chez ce sale juif. Depuis 2 mois, Madame Walter lui écrivait chaque jour pour le supplier de venir, de lui donner un rendez-vous où il lui plairait, afin qu'elle lui remît, disait-elle, les 70 000 francs qu'elle avait gagnés pour lui. Il ne répondait pas et jetait au feu ses lettres désespérées. Non point qu'il eût renoncé à recevoir sa part de leurs bénéfices, mais il voulait l'affoler, la traiter par le mépris, la fouler aux pieds. Elle était trop riche. Il voulait se montrer fier. Le jour même de l'exposition du tableau, comme Madeleine lui représentait qu'il avait grand tort de n'y vouloir pas aller, il répondit « Fiche-moi la paix, je reste chez moi. » Puis, après le dîner, il déclara tout à coup « Il vaut mieux tout de même subir cette corvée. Prépare-toi vite. » Elle s'y attendait. « Je serai prête dans un quart d'heure, dit-elle. » Il s'habilla en grognant, et, même dans le fiacre, il continua à expectorer sa bile. La cour d'honneur de l'hôtel de Karlsburg était illuminée par 4 globes électriques qui avaient l'air de 4 petites lunes bleuâtres aux 4 coins. Un magnifique tapis descendait les degrés du haut perron, et sur chacun, un homme en livrée restait roide comme une statue. Duroy murmura « En voilà de les pattes !» Il levait les épaules, le cœur crispé de jalousie. Sa femme lui dit « Tais-toi donc et fais-en autant !» Ils entrèrent et remirent leurs lourds vêtements de sortie aux valets de pied qui s'avancèrent. Plusieurs femmes étaient là avec leurs maris, se débarrassaient aussi de leurs fourrures. On entendait murmurer « C'est fort beau, fort beau !» Le vestibule énorme était tendu de tapisseries qui représentaient l'aventure de Mars et de Vénus. À droite et à gauche partaient les 2 bras d'un escalier monumental qui se rejoignait au premier étage. La rampe était une merveille de fer forgé, dont la vieille dorure éteinte faisait courir une lueur discrète le long des marches de marbre rouge. À l'entrée des salons, 2 petites filles, habillées l'une en folie rose et l'autre en folie bleue, offraient des bouquets aux dames. On trouvait cela charmant. Il y avait déjà foule dans les salons. La plupart des femmes étaient en toilette de ville pour bien indiquer qu'elles venaient là comme elles allaient à toutes les expositions particulières. Celles qui comptaient rester au bal avaient les bras et la gorge nus. Madame Walter, entourée d'amis, se tenait dans la seconde pièce et répondait au salut des visiteurs. Beaucoup ne la connaissaient point et se promenaient comme dans un musée sans s'occuper des maîtres du logis. Quand elle aperçut Duroy, elle devint livide et fit un mouvement pour aller à lui. Puis elle demeura immobile, l'attendant. Il la salua avec cérémonie, tandis que Madeleine l'accablait de tendresse et de compliments. Alors, Georges laissa sa femme auprès de la patronne et il se perdit au milieu du public pour écouter les choses malveillantes qu'on devait dire, assurément. 5 salons se suivaient, tendus d'étoffes précieuses, de broderies italiennes ou de tapis d'Orient de nuances et de styles différents, et portant sur leurs murailles des tableaux de maîtres anciens. On s'arrêtait surtout pour admirer une petite pièce Louis XVI, une sorte de boudoir tout capitonné en soie, à bouquet rose sur un fond bleu pâle. Les meubles bas, en bois doré, couverts d'étoffes, pareilles à celles des murs, étaient d'une admirable finesse. Georges reconnaissait des gens célèbres, la duchesse de Ferracine, le comte et la comtesse de Ravenel, le général prince d'Andremont, la toute belle marquise des Dunes, puis tous ceux et toutes celles qu'on voit aux premières représentations. On le saisit par le bras, et une voix jeune, une voix heureuse, lui murmura dans l'oreille « Ah, vous voilà enfin, méchant bel ami. Pourquoi ne vous voit-on plus?
C'était Suzanne Walter, le regardant avec ses yeux d'émail fin, sous le nuage frisé de ses cheveux blonds. Il fut enchanté de la revoir et lui serra franchement la main, puis s'excusant « Je n'ai pu, j'ai eu tant à faire, depuis 2 mois que je ne suis pas sortie. » Elle reprit d'un air sérieux « C'est mal, très mal, très mal. Vous nous faites beaucoup de peine, car nous vous adorons, maman et moi. Quant à moi, je ne puis me passer de vous. Si vous n'êtes pas là, je m'ennuie à mourir. Vous voyez que je vous le dis carrément, pour que vous n'ayez plus le droit de disparaître comme ça. Donnez-moi le bras, je vais vous montrer moi-même Jésus marchant sur les flots. C'est au fond, derrière la serre. Papa l'a mis là-bas, afin qu'on soit obligé de passer partout. C'est étonnant comme il fait le pan, papa, avec cet hôtel. » Ils allaient doucement à travers la foule. On se retournait pour regarder ce beau garçon et cette ravissante poupée. Un peintre connu prononça « Tiens, voilà un joli couple, il est amusant comme tout. » Georges pensait « Si j'avais été vraiment fort, c'est celle-là que j'aurais épousée. » C'était possible pourtant. Comment n'y ai-je pas songé? Comment me suis-je laissé aller à prendre l'autre? Quelle folie! On agit toujours trop vite, on ne réfléchit jamais assez. Et l'envie amère, lui tombait dans l'âme, goutte à goutte, comme un fiel qui corrompait toutes ses joies, rendait odieuse son existence. Suzanne disait « Oh, venez souvent, belle amie, nous ferons des folies, maintenant que papa est si riche, nous nous amuserons comme des toqués. » Il répondit, suivant toujours son idée « Oh, vous allez vous marier maintenant, vous épouserez quelque beau prince, un peu ruiné, et nous ne nous verrons plus guère. » Elle s'écria avec franchise « Oh non, pas encore. Je veux quelqu'un qui me plaise beaucoup, qui me plaise tout à fait. Je suis assez riche pour 2. » Il souriait d'un sourire ironique et hautain, et il se mit à lui nommer les gens qui passaient, des gens très nobles, qui avaient vendu leurs titres rouillés à des filles de financiers comme elle, et qui vivaient maintenant près ou loin de leurs femmes, mais libres, impudents, connus et respectés. Il conclut « Je ne vous donne pas 6 mois pour vous laisser prendre à cet appât-là. Vous serez Madame la Marquise, Madame la Duchesse ou Madame la Princesse, et vous me regarderez de très haut, mamselle. » Elle s'indignait, lui tapait sur le bras avec son éventail, jurait qu'elle ne se marierait que selon son cœur. Il ricanait « Nous verrons bien, vous êtes trop riche. » Elle lui dit « Mais vous aussi, vous avez eu un héritage ?» Il fit un « Oh !» de pitié. « Parlons-en, à peine 20 000 livres de rente. Ça n'est pas lourd par le temps présent. » « Mais votre femme a hérité également. »« Oui, 1 million à nous 2, 40 000 de revenus. Nous ne pouvons même pas avoir une voiture à nous avec ça. » Ils arrivaient au dernier salon et, en face d'eux, s'ouvrait la serre, un large jardin d'hiver plein de grands arbres des pays chauds, abritant des massifs de fleurs rares. En entrant sous cette verdure sombre où la lumière glissait comme une ondée d'argent, on respirait la fraîcheur tiède de la terre humide et un souffle lourd de parfum. C'était une étrange sensation douce, malsaine et charmante, de nature factice, énervante et molle. On marchait sur des tapis tout pareils à de la mousse entre 2 épais massifs d'arbustes. Soudain, Duroy aperçut à sa gauche, sous un large dôme de palmiers, un vaste bassin de marbre blanc où l'on aurait pu se baigner, et sur les bords duquel 4 grands cygnes en faïence de Delft laissaient tomber l'eau de leurs becs entr'ouverts. Le fond du bassin était sablé de poudre d'or, et l'on voyait nager dedans quelques énormes poissons rouges, bizarres monstres chinois, aux yeux saillants, aux écailles bordées de bleu, sortes de mandarins des ondes qui rappelaient, errants et suspendus ainsi sur ce fond d'or,
les étranges broderies de là-bas. Le journaliste s'arrêta, le cœur battant. Il se disait « Voilà, voilà du luxe, voilà les maisons où il faut vivre. D'autres y sont parvenus, pourquoi n'y arriverais-je point ?» Il songeait aux moyens, n'en trouvait pas sur le champ, et s'irritait de son impuissance. Sa compagne ne parlait plus, un peu songeuse. Il la regarda de côté, et il pensa encore une fois, il suffisait pourtant d'épouser cette petite marionnette de chair. Mais Suzanne, tout d'un coup, parut se réveiller. « Attention !» dit-elle. Elle poussa Georges à travers un groupe qui barrait leur chemin et le fit brusquement tourner à droite. Au milieu d'un bosquet de plantes singulières qui tendaient en l'air leurs feuilles tremblantes, ouvertes comme des mains aux doigts minces, on apercevait un homme immobile, debout sur la mer. L'effet était surprenant. Le tableau, dont les côtés se trouvaient cachés dans les verdures mobiles, semblait un trou noir, sur un lointain fantastique et saisissant. Il fallait bien regarder pour comprendre. Le cadre coupait le milieu de la barque où se trouvaient les apôtres, à peine éclairés par les rayons obliques d'une lanterne, dont l'un d'eux, assis sur le bordage, projetait toute la lumière sur Jésus qui s'en venait. Le Christ avançait le pied sur une vague qu'on voyait se creuser, soumise, aplanie, caressante sous le pas divin qui la foulait. Tout était sombre autour de l'homme-dieu. Seules les étoiles brillaient au ciel. Les figures des apôtres, dans la lueur vague du fanal porté par celui qui montrait le Seigneur, paraissaient convulsées par la surprise. C'était bien là l'œuvre puissante et inattendue d'un maître, une de ces œuvres qui bouleversent la pensée et vous laissent du rêve pour des années. Les gens qui regardaient cela demeuraient d'abord silencieux, puis s'en allaient, songeurs, et ne parlaient qu'ensuite de la valeur de la peinture. Du roi, l'ayant contemplé quelque temps, déclara « C'est chic de pouvoir se payer ces bibelots-là ». Mais comme on le heurtait en le poussant pour voir, il repartit, gardant toujours sous son bras la petite main de Suzanne qu'il serrait un peu. Elle lui demanda « Voulez-vous boire un verre de champagne? Allons au buffet, nous y trouverons papa. » Et ils retraversèrent lentement tous les salons où la foule grossissait, houleuse, chez elle, une foule élégante de fêtes publiques. Georges soudain crut entendre une voix prononcer « C'est Laroche et Madame du Roy !» Ces paroles lui effleurèrent l'oreille comme ces bruits lointains qui courent dans le vent. D'où venaient-elles? Il chercha de tous les côtés et il aperçut en effet sa femme qui passait au bras du ministre. Ils causaient tout bas, d'une façon intime, en souriant, les yeux dans les yeux. Il s'imagina remarquer qu'on chuchotait en les regardant, et il sentit en lui une envie brutale et stupide de sauter sur ces deux êtres et de les assommer à coups de poing. Elle le rendait ridicule. Il pensa à Forestier. On disait peut-être « ce cocu de Duroy ». Qui était-elle? Une petite parvenue assez adroite, mais sans grands moyens en vérité. On venait chez lui parce qu'on le redoutait, parce qu'on le sentait fort. Mais on devait parler sans gêne de ce petit ménage de journalistes. Jamais il n'irait loin avec cette femme qui faisait sa maison toujours suspecte, qui se compromettait toujours, dont l'allure dénonçait l'intrigante. Elle serait maintenant un boulet à son pied. Ah, s'il avait deviné, s'il avait su, comme il aurait joué un jeu plus large, plus fort. Quelle belle partie il aurait pu gagner avec la petite Suzanne pour enjeu. Comment avait-il été assez aveugle pour ne pas comprendre ça?
Ils arrivaient à la salle à manger, une immense pièce à colonnes de marbre, aux murs tendus de vieux gobelins. Walter aperçut son chroniqueur et s'élança pour lui prendre les mains. Il était ivre de joie. « Avez-vous tout vu? Dis, Suzanne, lui as-tu tout montré? Que de monde, n'est-ce pas, bel ami? Avez-vous vu le prince de Guerche? Il est venu boire un verre de punch tout à l'heure. » Puis il s'élança vers le sénateur Rissolin, qui traînait sa femme étourdie et ornée comme une boutique foraine. Un monsieur saluait Suzanne, un grand garçon mince, à favoris blonds, un peu chauve, avec cet air mondain qu'on reconnaît partout. Georges l'entendit nommer le marquis de Cazolles, et il fut brusquement jaloux de cet homme. Depuis quand le connaissait-elle? Depuis sa fortune, sans doute. Il devinait un prétendant. On le prit par le bras. C'était Norbert de Varenne. Le vieux poète promenait ses cheveux gras et son habit fatigué, d'un air indifférent, hélas. « Voilà ce qu'on appelle s'amuser, dit-il. Tout à l'heure, on dansera, et puis on se couchera, et les petites filles seront contentes. Prenez du champagne, il est excellent. » Il se fit emplir un verre et, saluant Duroy, qui en avait pris un autre, « Je bois à la revanche de l'esprit sur les millions. » Puis il ajouta d'une voix douce, « Non pas qu'il me gêne chez les autres, ou que je leur en veuille, mais je proteste par principe. » Georges ne l'écoutait plus. Il cherchait Suzanne, qui venait de disparaître avec le marquis de Cazolles, et, quittant brusquement Norbert de Varenne, il se mit à la poursuite de la jeune fille. Une cohue épaisse qui voulait boire l'arrêta net. Comme il l'avait enfin franchi, il se trouva nez à nez avec le ménage de Marelle. Il voyait toujours la femme, mais il n'avait pas rencontré depuis longtemps le mari qui lui saisit les 2 mains. « Que je vous remercie, mon cher, du conseil que vous m'avez fait donner par Clotilde. J'ai gagné près de 100 000 francs avec l'emprunt marocain. C'est à vous que je les dois. On peut dire que vous êtes un ami précieux. » Des hommes se retournaient pour regarder cette brunette, élégante et jolie. Duroy répondit « En échange de ce service, mon cher, je prends votre femme, ou plutôt, je lui offre mon bras. Il faut toujours séparer les époux. » Monsieur de Marelle s'inclina. « C'est juste. Si je vous perds, nous nous retrouverons ici dans 1 heure. » « Parfaitement. » Et les 2 jeunes gens s'enfoncèrent dans la foule, suivis par le mari. Clotilde répétait « Quel vénard que c'est Walter! Ce que c'est tout de même que d'avoir l'intelligence des affaires !» Georges répondit « Bah, les hommes forts arrivent toujours, soit par un moyen, soit par un autre. » Elle reprit « Voilà 2 filles qui auront de 20 à 30 millions chacune. Sans compter que Suzanne est jolie. » Il ne dit rien. Sa propre pensée, sortie d'une autre bouche, l'irritait. Elle n'avait pas encore vu Jésus marchant sur les flots. Il proposa de l'y conduire. Il s'amusait à dire du mal des gens, à se moquer des figures inconnues. Saint-Potin passa près d'eux, portant sur le revers de son habit des décorations nombreuses, ce qui les amusa beaucoup. Un ancien ambassadeur, venant derrière, montrait une brochette moins garnie. Duroy déclara « Quelle salade de société !» Boisrenard, qui lui serra la main, avait aussi orné sa boutonnière du ruban vert et jaune, sorti le jour du duel. La vicomtesse de Percemur, énorme et parée, causait avec un duc dans le petit boudoir Louis XVI. Georges murmura un tête-à-tête galant. Mais, en traversant la serre, il revit sa femme, assise près de Laroche-Mathieu, presque cachés tous 2 derrière un bouquet de plantes. Il semblait dire « Nous nous sommes donné un rendez-vous ici, un rendez-vous public, car nous nous fichons de l'opinion. » Madame de Marelle reconnut que ce Jésus de Karl Markovitch était très étonnant,
et ils revinrent. Ils avaient perdu le mari. Il demanda « Et Laurine, est-ce qu'elle m'en veut toujours ?»« Oui, toujours autant. Elle refuse de te voir et s'en va quand on parle de toi. » Il ne répondit rien. L'inimitié subite de cette fillette le chagrinait et lui pesait. Suzanne les saisit au détour d'une porte, criant « Ah, vous voilà! Eh bien, belle amie, vous allez rester seule. J'enlève la belle Clotilde pour lui montrer ma chambre. » Et les deux femmes s'en allèrent, d'un pas pressé, glissant à travers le monde, de ce mouvement onduleux, de ce mouvement de couleuvre qu'elles savent prendre dans les foules. Presque aussitôt, une voix murmura « Georges !» C'était madame Walter. Elle reprit très bas « Oh, que vous êtes férocement cruelle, que vous me faites souffrir inutilement. J'ai chargé Suzette d'emmener celle qui vous accompagnait, afin de pouvoir vous dire un mot. Écoutez, il faut que je vous parle ce soir, ou bien, vous ne savez pas ce que je ferai. Allez dans la serre, vous y trouverez une porte à gauche, et vous sortirez dans le jardin. Suivez l'allée qui est en face. Tout au bout, vous verrez une tonnelle. Attendez-moi là dans 10 minutes. Si vous ne voulez pas, je vous jure que je fais un scandale, ici, tout de suite. » Il répondit avec hauteur « Soit, je serai dans 10 minutes à l'endroit que vous m'indiquez. » Et ils se séparèrent. Mais Jacques Rival faillit le mettre en retard. Il l'avait pris par le bras et lui racontait un tas de choses avec l'air très exalté. Il venait sans doute du buffet. Enfin, Duroy le laissa aux mains de M. de Marelle, retrouvé entre deux portes, et il s'enfuit. Il lui fallut encore prendre garde de n'être pas vu par sa femme et par Laroche. Il y parvint, car il semblait fort animé, et il se trouva dans le jardin. L'air froid le saisit comme un bain de glace. Il pensa « Cristi, je vais attraper un rhume !» et il mit son mouchoir à son cou en manière de cravate. Puis il suivit, à pas lents, l'allée, y voyant mal au sortir de la grande lumière des salons. Il distinguait, à sa droite et à sa gauche, des arbustes sans feuilles, dont les branches menues frémissaient. Des lueurs grises passaient dans ses ramures, des lueurs venues des fenêtres de l'hôtel. Il aperçut quelque chose de blanc au milieu du chemin, devant lui. Et madame Walter, les bras nus, la gorge nue, balbutia d'une voix frémissante « Ah, te voilà, tu veux donc me tuer ?» Il répondit tranquillement « Je t'en prie, pas de drame, n'est-ce pas, ou je fiche le camp tout de suite. » Elle avait saisi par le cou, et, les lèvres tout près des lèvres, elle disait « Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Tu te conduis avec moi comme un misérable. Qu'est-ce que je t'ai fait ?» Il essayait de la repousser. « Tu as entortillé tes cheveux à tous mes boutons la dernière fois que je t'ai vue, et ça a failli amener une rupture entre ma femme et moi. » Elle demeura surprise, puis faisant non de la tête. « Oh, ta femme s'en moque bien. C'est quelqu'une de tes maîtresses qui t'aura fait une scène. » « Je n'ai pas de maîtresse. »« Tais-toi donc. Mais pourquoi ne viens-tu plus même me voir? Pourquoi refuses-tu de dîner, rien qu'1 jour par semaine, avec moi? C'est atroce ce que je souffre. Je t'aime à n'avoir plus une pensée qui ne soit pour toi, à ne pouvoir rien regarder sans te voir devant mes yeux, à ne plus oser prononcer un mot sans avoir peur de dire ton nom. Tu ne comprends pas ça, toi? Il me semble que je suis prise dans des griffes, nouée dans un sac, je ne sais pas. Ton souvenir, toujours présent, me serre la gorge, me déchire quelque chose, là, dans la poitrine, sous le sein, me casse les jambes à ne plus me laisser la force de marcher, et je reste comme une bête toute la journée sur une chaise, en pensant à toi. » Il la regardait avec étonnement. Ce n'était plus la grosse gamine folâtre qu'il avait connue, mais une femme éperdue, désespérée, capable de tout.
Un projet vague, cependant, naissait dans son esprit. Il répondit « Ma chère, l'amour n'est pas éternel. On se prend et on se quitte. Mais quand ça dure, comme entre nous, ça devient un boulet horrible. Je n'en veux plus. Voilà la vérité. Cependant, si tu sais devenir raisonnable, me recevoir et me traiter ainsi qu'un ami, je reviendrai, comme autrefois. Te sens-tu capable de ça ?» Elle posa ses 2 bras nus sur l'habit noir de Georges et murmura « Je suis capable de tout pour te voir. » « Alors c'est convenu, dit-il. Nous sommes amis, rien de plus. » Elle balbutia « C'est convenu. » Puis, tendant ses lèvres vers lui, « Encore un baiser? Le dernier ?» Il refusa doucement. « Non, il faut tenir nos conventions. » Elle se détourna en essuyant 2 larmes, puis, tirant de son corsage un paquet de papier noué avec un ruban de soie rose, elle l'offrit à Duroy. « Tiens, c'est ta part de bénéfice dans l'affaire du Maroc. J'étais si contente d'avoir gagné cela pour toi. Tiens, prends-le donc. » Il voulait refuser. « Non, je ne recevrai point cet argent. » Alors elle se révolta. « Ah, tu ne me feras pas ça maintenant. Il est à toi, rien qu'à toi. Si tu ne le prends point, je le jetterai dans un égout. Tu ne me feras pas cela, Georges. » Il reçut le petit paquet et le glissa dans sa poche. « Il faut rentrer, dit-il. Tu vas attraper une fluxion de poitrine. » Elle murmura. « Tant mieux, si je pouvais mourir. » Elle lui prit une main, la baisa avec passion, avec rage, avec désespoir. Et elle se sauva vers l'hôtel. Il revint doucement, en réfléchissant, puis il rentra dans la serre, le front hautain, la lèvre souriante. Sa femme et Laroche n'étaient plus là. La foule diminuait. Il devenait évident qu'on ne resterait pas au bal. Il aperçut Suzanne qui tenait le bras de sa sœur. Elles vinrent vers lui toutes les 2 pour lui demander de danser le premier quadrille avec le comte de Latour-Ivelin. Il s'étonna. « Qu'est-ce encore que celui-là » Suzanne répondit avec malice. « C'est un nouvel ami de ma sœur. » Rose rougit et murmura. « Tu es méchante, Suzette. Ce monsieur n'est pas plus mon ami que le tien. » L'autre souriait. « Je m'entends. » Rose, fâchée, leur tourna le dos et s'éloigna. Duroy prit familièrement le coude de la jeune fille restée près de lui, et, de sa voix caressante, « Écoutez, ma chère petite, me croyez-vous bien votre amie ? » ?»« Mais oui, belle amie. »« Vous avez confiance en moi ? » ?»« Tout à fait. » »« Vous vous rappelez ce que je vous disais tantôt ? À propos de quoi ? À propos de votre mariage, ou plutôt de l'homme que vous épouserez. »« Oui ? Eh bien, voulez-vous me promettre une chose ? » ?»« Oui, mais quoi ? C'est de me consulter toutes les fois qu'on demandera votre main, et de n'accepter personne sans avoir pris mon avis. »« Oui, je veux bien. » »« Et c'est un secret entre nous 2. Pas un mot de ça à votre père ni à votre mère. Pas un mot. C'est juré ? » ?»« C'est juré. » Rival arrivait, l'air affairé. « Mademoiselle, votre papa vous demande pour le bal. » Elle dit « Allons, belle amie. » Mais il refusa, décidé à partir tout de suite, voulant être seul pour penser. Trop de choses nouvelles venaient de pénétrer dans son esprit, et il se mit à chercher sa femme. Au bout de quelque temps, il aperçut qui buvait du chocolat au buffet avec 2 messieurs inconnus. Elle leur présenta son mari sans les nommer à lui. Après quelques instants, il demanda « Partons-nous ?»« Quand tu voudras. » Elle prit son bras et ils retraversèrent les salons où le public devenait rare. Elle demanda « Où est la patronne ? Je voudrais lui dire adieu. »« C'est inutile. Elle essayerait de nous garder au bal, et j'en ai assez. »« C'est vrai, tu as raison. » Tout le long de la route, ils furent silencieux,
Mais aussitôt rentrés en leur chambre, Madeleine, souriante, lui dit, sans même ôter son voile, « Tu ne sais pas, j'ai une surprise pour toi. » Il grogna avec mauvaise humeur. « Quoi donc ? » ?»« Devine. » »« Je ne ferai pas cet effort. »« Eh bien, c'est après-demain, le 1er janvier. »« Oui. »« C'est le moment des étrennes. »« Oui. »« Voici les tiennes, que Laroche m'a remises tout à l'heure. » Elle lui présenta une petite boîte noire qui semblait un écrin à bijoux. Il l'ouvrit avec indifférence et aperçut la croix de la Légion d'honneur. Il devint un peu pâle, puis il sourit et déclara « J'aurais préféré 10 millions, cela ne lui coûte pas cher. » Elle s'attendait à un transport de joie et elle fut irritée de cette froideur. « Tu es vraiment incroyable. Rien ne te satisfait maintenant. » Il répondit tranquillement « Cet homme ne fait que payer sa dette, et il me doit encore beaucoup. » Elle fut étonnée de son accent et reprit « C'est pourtant beau, à ton âge. » Il déclara « Tout est relatif, je pourrais avoir davantage aujourd'hui. » Il avait pris l'écrin, il le posa tout ouvert sur la cheminée, considéra quelques instants l'étoile brillante couchée dedans, puis il le referma et se mit au lit en haussant les épaules. L'officiel du 1er janvier annonça, en effet, la nomination de M. Prosper Georges Duroy, publiciste, au grade de chevalier de la Légion d'honneur, pour services exceptionnels. Le nom était écrit en 2 mots, ce qui fit à Georges plus de plaisir que la décoration même. 1 heure après avoir lu cette nouvelle, devenue publique, il reçut un mot de la patronne qui le suppliait de venir dîner chez elle le soir même avec sa femme pour fêter cette distinction. Il hésita quelques minutes, puis, jetant au feu ce billet, écrit en termes ambigus, il dit à Madeleine « Nous dînerons ce soir chez les Walter. » Elle fut étonnée. « Tiens, mais je croyais que tu ne voulais plus y mettre les pieds. » Et il murmura seulement « J'ai changé d'avis. » Quand ils arrivèrent, la patronne était seule dans le petit boudoir Louis XVI, adopté pour ses réceptions intimes. Vêtue de noir, elle avait poudré ses cheveux, ce qui la rendait charmante. Elle avait l'air de loin d'une vieille, de près d'une jeune, et, quand on la regardait bien, d'un joli piège pour les yeux. « Vous êtes en deuil ?» demanda Madeleine. Elle répondit tristement « Oui et non. Je n'ai perdu personne des miens, mais je suis arrivée à l'âge où on fait le deuil de sa vie. Je le porte aujourd'hui pour l'inaugurer. Désormais, je le porterai dans mon cœur. » Duroy pensa « Ça tiendra-t-il, cette résolution-là » Le dîner fut un peu morne. Seule Suzanne bavardait sans cesse. Rose semblait préoccupée. On félicita beaucoup le journaliste. Le soir, on s'en alla, errant et causant par les salons et par la serre. Comme Duroy marchait derrière, avec la patronne, elle le retint par le bras. « Écoutez, dit-elle à voix basse, je ne vous parlerai plus de rien, jamais. Mais venez me voir, Georges. Vous voyez que je ne vous tutoie plus. Il m'est impossible de vivre sans vous. Impossible. C'est une torture inimaginable. Je vous sens, je vous garde dans mes yeux, dans mon cœur et dans ma chair, tout le jour et toute la nuit. C'est comme si vous m'aviez fait boire un poison qui me rongerait en dedans. Je ne puis pas. Non, je ne puis pas. Je veux bien n'être pour vous qu'une vieille femme. Je me suis mise en cheveux blancs pour vous le montrer. Mais venez ici, venez de temps en temps. En amie. » Elle lui avait pris la main et elle la serrait, la broyait, enfonçant ses ongles dans sa chair. Il répondit avec calme « C'est entendu. Il est inutile de reparler de ça. Vous voyez bien que je suis venu aujourd'hui, tout de suite, sur votre lettre. » Walter,
qui allait devant avec ses 2 filles et Madeleine, attendit du roi, auprès de Jésus marchant sur les flots. « Figurez-vous, dit-il en riant, que j'ai trouvé hier ma femme à genoux devant ce tableau, comme dans une chapelle. Elle faisait là ses dévotions. Ce que j'ai ri !» Madame Walter répliqua d'une voix ferme, d'une voix où vibrait une exaltation secrète. « C'est ce Christ-là qui sauvera mon âme. Il me donne du courage et de la force toutes les fois que je le regarde. » Et, s'arrêtant en face du Dieu debout sur la mer, elle murmura « Comme il est beau, comme ils en ont peur, et comme ils l'aiment, ces hommes. Regardez donc sa tête, ses yeux, comme il est simple et surnaturel en même temps. » Suzanne s'écria « Mais il vous ressemble, belle amie? Je suis sûre qu'il vous ressemble. Si vous aviez des favoris, ou bien s'il était rasé, vous seriez tout pareils, tous les deux. Oh, mais c'est frappant !» Elle voulut qu'il se mît debout à côté du tableau, et tout le monde reconnut en effet que les 2 figures se ressemblaient. Chacun s'étonna. Walter trouva la chose bien singulière. Madeleine, en souriant, déclara que Jésus avait l'air plus viril. Madame Walter demeurait immobile, contemplant d'un œil fixe le visage de son amant à côté du visage du Christ, et elle était devenue aussi blanche que ses cheveux blancs. Chapitre 8. Pendant le reste de l'hiver, les Duroy allèrent souvent chez les Walter. Georges même y dînait seul à tout instant, Madeleine se disant fatiguée et préférant rester chez elle. Il avait adopté le vendredi comme jour fixe, et la patronne n'invitait jamais personne ce soir-là. Il appartenait à Bel-Ami, rien qu'à lui. Après dîner, on jouait aux cartes, on donnait à manger aux poissons chinois, on vivait et on s'amusait en famille. Plusieurs fois, derrière une porte, derrière un massif de la serre, dans un coin sombre, Madame Walter avait saisi brusquement dans ses bras le jeune homme et, le serrant de toute sa force sur sa poitrine, lui avait jeté dans l'oreille « Je t'aime, je t'aime, je t'aime à en mourir !» Mais toujours, il l'avait repoussée froidement en répondant d'un ton sec « Si vous recommencez, je ne viendrai plus ici. » Vers la fin de mars, on parla tout à coup du mariage des 2 sœurs. Rose devait épouser, disait-on, le comte de Latour-Ivelin et Suzanne, le marquis de Cazolles. Ces 2 hommes étaient devenus des familiers de la maison, de ces familiers à qui on accorde des faveurs spéciales, des prérogatives sensibles. Georges et Suzanne vivaient dans une sorte d'intimité fraternelle et libre, bavardaient pendant des heures, se moquaient ensemble de tout le monde et semblaient se plaire beaucoup ensemble. Jamais ils n'avaient reparlé du mariage possible de la jeune fille, ni des prétendants qui se présentaient. Comme le patron avait emmené Duroy pour déjeuner un matin, Madame Walter, après le repas, fut appelée pour répondre à un fournisseur, et Georges dit à Suzanne « Allons donner du pain aux poissons rouges ?» Ils prirent chacun sur la table un gros morceau de mie et s'en allèrent dans la serre. Tout le long de la vasque de marbre, on laissait par terre des coussins, afin qu'on pût se mettre à genoux autour du bassin pour être plus près des bêtes nageantes. Les jeunes gens en prirent chacun un, côte à côte, et, penchés sur l'eau, commencèrent à jeter dedans des boulettes qu'ils roulaient entre leurs doigts. Les poissons, dès qu'ils les aperçurent, s'en vinrent, en remuant la queue, battant des nageoires, roulant leurs gros yeux saillants, tournant sur eux-mêmes, plongeant pour attraper la proie ronde qui s'enfonçait, et remontant aussitôt pour en demander une autre. Ils avaient des mouvements drôles de la bouche, des élans brusques et rapides, une allure étrange de petits monstres, et sur le sable d'or du fond, ils se détachaient en rouge ardent, passant comme des flammes dans l'onde transparente, ou montrant, aussitôt qu'ils s'arrêtaient,
le filet bleu qui bordait leurs écailles. Georges et Suzanne voyaient leurs propres figures renversées dans l'eau, et ils souriaient à leurs images. Tout à coup, il dit à voix basse « Ce n'est pas bien de me faire des cachotteries, Suzanne ?» Elle demanda « Quoi donc, belle amie ? Vous ne vous rappelez pas ce que vous m'avez promis, ici même, le soir de la fête ? Mais non, de me consulter toutes les fois qu'on demanderait votre main. Eh bien, on l'a demandé. Qui ça ? Vous le savez bien. Non, je vous le jure. Si, vous le savez, ce grand fat de marquis de Cazolles. Il n'est pas fat, d'abord. C'est possible. Mais il est stupide, ruiné par le jeu et usé par la noce. C'est vraiment un joli parti pour vous. Si jolie, si fraîche et si intelligente. Elle demanda, en souriant, « Qu'est-ce que vous avez contre lui ?»« Moi ? Rien. » »« Mais si, il n'est pas tout ce que vous dites. Allons donc, c'est un sot et un intrigant. » Elle se tourna un peu, cessant de regarder dans l'eau. « Voyons, qu'est-ce que vous avez ?» Il prononça, comme si on lui eût arraché un secret du fond du cœur. « que je suis jaloux de lui. » Elle s'étonna modérément. « Vous ? » ?»« Oui, moi. »« Tiens, pourquoi ça ? » ?»« Parce que je suis amoureux de vous, et vous le savez bien, méchante. » Alors elle dit d'un ton sévère, « Vous êtes fou, bel ami. » Il reprit, « Je le sais bien que je suis fou. Est-ce que je devrais vous avouer cela, moi, un homme marié, à vous, une jeune fille ? Je suis plus que fou. Je suis coupable, presque misérable. Je n'ai pas d'espoir possible, et je perds la raison à cette pensée. Et quand j'entends dire que vous allez vous marier, j'ai des accès de fureur à tuer quelqu'un. Il faut me pardonner ça, Suzanne. » Il se tut. Tous les poissons, à qui on ne jetait plus de pain, demeuraient immobiles, rangés presque en ligne, pareils à des soldats anglais, et regardant les figures penchées de ces deux personnes qui ne s'occupaient plus d'eux. La jeune fille murmura, moitié tristement, moitié gaiement, « C'est dommage que vous soyez mariés. Que voulez-vous ? On n'y peut rien, c'est fini. » Il se retourna brusquement vers elle et il lui dit, tout près, dans la figure, « Si j'étais libre, moi, m'épouseriez-vous » Elle répondit avec un accent sincère, « Oui, belle amie, je vous épouserai, car vous me plaisez beaucoup plus que tous les autres. » Il se leva et, balbutiant, « Merci, merci, je vous en supplie, ne dites oui à personne. Attendez encore un peu, je vous en supplie, me le promettez-vous » Elle murmura, un peu troublée, et sans comprendre ce qu'il voulait, « Je vous le promets. » Duroy jeta dans l'eau le gros morceau de pain qu'il tenait encore aux mains, et il s'enfuit comme s'il eût perdu la tête, sans dire adieu. Tous les poissons se jetèrent avidement sur ce paquet de mie qui flottait, n'ayant point été pétri par les doigts, et ils le dépecèrent de leur bouche vorace. Ils l'entraînaient à l'autre bout du bassin, s'agitaient au-dessous, formant maintenant une grappe mouvante, une espèce de fleur animée et tournoyante, une fleur vivante, tombée à l'eau, la tête en bas. Suzanne, surprise, inquiète, se redressa et s'en revint tout doucement. Le journaliste était parti. Il rentra chez lui, fort calme, et, comme Madeleine écrivait des lettres, il lui demanda « Dînes-tu vendredi chez les Walter ? Moi, j'irai. » Elle hésita. « Non, je suis un peu souffrante, j'aime mieux rester ici. » Il répondit « Comme il te plaira, personne ne te force. » Puis il reprit son chapeau et ressortit aussitôt. Depuis longtemps, il l'épiait, la surveillait et la suivait, sachant toutes ses démarches. L'heure qui l'attendait était enfin venue.
Il ne s'était point trompé au ton dont elle avait répondu « J'aime mieux rester ici ». Il fut aimable pour elle pendant les jours qui suivirent. Il parut même gai, ce qui ne lui était plus ordinaire. Elle lui disait « Voilà que tu redeviens gentille ». Il s'habilla de bonne heure le vendredi pour faire quelques courses avant d'aller chez le patron, affirmait-il. Puis il partit vers 6 heures, après avoir embrassé sa femme, et il alla chercher un fiacre, place Notre-Dame-de-Lorette. Il dit au cocher « Vous vous arrêterez en face du numéro 17, rue Fontaine, et vous resterez là jusqu'à ce que je vous donne l'ordre de vous en aller. Vous me conduirez ensuite au restaurant du Coq-Faisant, rue Lafayette. » La voiture se mit en route, au trot lent du cheval, et Duroy baissa les stores. Dès qu'il fut en face de sa porte, il ne la quitta plus des yeux. Après 10 minutes d'attente, il vit sortir Madeleine, qui remonta vers les boulevards extérieurs. Aussitôt qu'elle fut loin, il passa la tête à la portière, et il cria « Allez !» Le fiacre se remit en marche, et le déposa devant le Coq-Faisant, restaurant bourgeois connu dans le quartier. Georges entra dans la salle commune et mangea doucement, en regardant l'heure à sa montre de temps en temps. À 7h30, comme il avait bu son café, pris 2 verres de fine champagne et fumé avec lenteur un bon cigare, il sortit, héla une autre voiture qui passait à vide, et se fit conduire rue La Rochefoucauld. Il monta, sans rien demander au concierge, au 3e étage de la maison qu'il avait indiquée, et, quand une bonne lui eut ouvert, « Monsieur Gilbert Delorme est chez lui, n'est-ce pas ?» « Oui, monsieur. » On le fit pénétrer dans le salon, où il attendit quelques instants. Puis un homme entra, grand, décoré, avec l'air militaire, et portant des cheveux gris, bien qu'il fût jeune encore. Duroy le salua, puis il dit « Comme je le prévoyais, monsieur le commissaire de police, ma femme dîne avec son amant dans le logement garni qu'ils ont loué rue des Martyrs. » Le magistrat s'inclina. « Je suis à votre disposition, monsieur. » Georges reprit. « Vous avez jusqu'à 9h, n'est-ce pas? Cette limite passée, vous ne pouvez plus pénétrer dans un domicile particulier pour y constater un adultère. »« Non, monsieur. 7h en hiver, 9h à partir du 31 mars. Nous sommes au 5 avril, nous avons donc jusqu'à 9h. Eh bien, monsieur le commissaire, j'ai une voiture en bas. Nous pouvons prendre les agents qui vous accompagneront, puis nous attendrons un peu devant la porte. Plus nous arriverons tard, plus nous avons de chances de bien les surprendre en flagrant délit. Comme il vous plaira, monsieur. » Le commissaire sortit, puis revint, vêtu d'un pardessus qui cachait sa ceinture tricolore. Il s'effaça pour laisser passer Duroy, mais le journaliste, dont l'esprit était préoccupé, refusait de sortir le premier et répétait « Après vous !» Le magistrat prononça « Passez donc, monsieur, je suis chez moi. » L'autre, aussitôt, franchit la porte en saluant. Ils allèrent d'abord au commissariat chercher 3 agents en bourgeois qui attendaient, car Georges avait prévenu dans la journée que la surprise aurait lieu ce soir-là. Un des hommes monta sur le siège, à côté du cocher. Les 2 autres entrèrent dans le fiacre qui gagna la rue des Martyrs. Duroy disait « J'ai le plan de l'appartement, c'est au second. Nous trouverons d'abord un petit vestibule, puis une salle à manger, puis la chambre à coucher. Les 3 pièces se commandent. Aucune sortie ne peut faciliter la fuite. Il y a un serrurier un peu plus loin. Il se tiendra prêt à être réquisitionné par vous. » Quand ils furent devant la maison indiquée, il n'était encore que 8h15, et ils attendirent en silence pendant plus de 20 minutes. Mais lorsqu'il vit que les 3/4 allaient sonner, Georges dit « Allons maintenant », et ils montèrent l'escalier sans s'occuper du portier, qui ne les remarqua point d'ailleurs. Un des agents demeura dans la rue pour surveiller la sortie. Les 4 hommes s'arrêtèrent au second étage, et Duroy colla d'abord son oreille contre la porte, puis son œil au trou de la serrure. Il n'entendit rien et ne vit rien. Il sonna. Le commissaire dit à ses agents
Vous resterez ici, prêt à tout appel. » Et ils attendirent. Au bout de 2 ou 3 minutes, Georges tira de nouveau le bouton du timbre plusieurs fois de suite. Ils perçurent un bruit au fond de l'appartement. Puis un pas léger s'approcha. Quelqu'un venait épier. Le journaliste, alors, frappa vivement avec son doigt plié contre le bois des panneaux. Une voix de femme, qu'on cherchait à déguiser, demanda « Qui est là ?» L'officier municipal répondit « Ouvrez, au nom de la loi !» La voix répéta « Qui êtes-vous ?»« Je suis le commissaire de police. Ouvrez ou je fais forcer la porte. » La voix reprit « Que voulez-vous » Et Duroy dit « C'est moi, il est inutile de chercher à nous échapper. » Un pas léger, un pas de pieds nus s'éloigna, puis revint au bout de quelques secondes. Georges dit « Si vous ne voulez pas ouvrir, nous enfonçons la porte. » Il serrait la poignée de cuivre et d'une épaule, il poussait lentement. Comme on ne répondait plus, il donna tout à coup une secousse si violente et si vigoureuse que la vieille serrure de cette maison meublée céda. Les vis arrachées sortirent du bois et le jeune homme faillit tomber sur Madeleine, qui se tenait debout dans l'antichambre, vêtue d'une chemise et d'un jupon, les cheveux défaits, les jambes dévêtues, une bougie à la main. Il s'écria « C'est elle, nous les tenons !» Et il se jeta dans l'appartement. Le commissaire, ayant ôté son chapeau, le suivit. Et la jeune femme effarée s'en vint derrière eux, en les éclairant. Ils traversèrent une salle à manger, dont la table non desservie montrait les restes du repas. Des bouteilles à champagne vides, une terrine de foie gras ouverte, une carcasse de poulet et des morceaux de pain à moitié mangés. 2 assiettes posées sur le dressoir portaient des piles d'écailles d'huîtres. La chambre semblait ravagée par une lutte. Une robe coiffait une chaise, une culotte d'homme restait à cheval sur le bras d'un fauteuil. 4 bottines, 2 grandes et 2 petites, traînaient au pied du lit, tombées sur le flanc. C'était une chambre de maison garnie, aux meubles communs, où flottait cette odeur odieuse et fade des appartements d'hôtel, odeur émanée des rideaux, des matelas, des murs, des sièges, odeur de toutes les personnes qui avaient couché ou vécu 1 jour ou 6 mois dans ce logis public et laissaient là un peu de leur senteur, de cette senteur humaine qui, s'ajoutant à celle des devanciers, formait à la longue une puanteur confuse, douce et intolérable, la même dans tous ces lieux. Une assiette à gâteau, une bouteille de chartreuse et 2 petits verres, encore à moitié pleins, encombraient la cheminée. Le sujet de la pendule de bronze était caché par un grand chapeau d'homme. Le commissaire se retourna vivement et, regardant Madeleine dans les yeux, « Vous êtes bien Madame Claire Madeleine Duroy, épouse légitime de Monsieur Prosper Georges Duroy, publiciste ici présent. » Elle articula d'une voix étranglée. « Oui, monsieur. Que faites-vous ici ?» Elle ne répondit pas. Le magistrat reprit. « Que faites-vous ici ? Je vous trouve hors de chez vous, presque dévêtu, dans un appartement meublé. Qu'êtes-vous venu y faire ?» Il attendit quelques instants, puis, comme elle gardait toujours le silence, « Du moment que vous ne voulez pas l'avouer, madame, je vais être contraint de le constater. » On voyait dans le lit la forme d'un corps caché sous le drap. Le commissaire s'approcha et appela « Monsieur ?» L'homme couché ne remua pas. Il paraissait tourner le dos, la tête enfoncée sous un oreiller. L'officier toucha ce qui semblait être l'épaule et répéta « Monsieur, ne me forcez pas, je vous prie, à des actes. » Mais le corps voilé demeurait aussi immobile que s'il eût été mort. Duroy, qui s'était avancé vivement, saisit la couverture, la tira et, arrachant l'oreiller, découvrit la figure livide de Monsieur Laroche-Mathieu. Il se pencha vers lui et, frémissant de l'envie de le saisir au cou pour l'étrangler, il lui dit, les dents serrées, «
Ayez donc au moins le courage de votre infamie. » Le magistrat demanda encore « Qui êtes-vous » L'amant, éperdu, ne répondant pas, il reprit « Je suis commissaire de police, et je vous somme de me dire votre nom. » Georges, qu'une colère bestiale faisait trembler, cria « Mais répondez donc, la hache, ou je vais vous nommer, moi !» Alors l'homme couché balbutia « Monsieur le commissaire, vous ne devez pas me laisser insulter par cet individu. Est-ce à vous ou à lui que j'ai affaire? Est-ce à vous ou à lui que je dois répondre ?» Il paraissait n'avoir plus de salive dans la bouche. L'officier répondit « C'est à moi, monsieur, à moi seul. Je vous demande qui vous êtes. » L'autre se tut. Il tenait le drap serré contre son cou et roulait des yeux effarés. Ses petites moustaches retroussées semblaient toutes noires sur sa figure blême. Le commissaire reprit « Vous ne voulez pas répondre? Alors je serai forcé de vous arrêter. Dans tous les cas, levez-vous. Je vous interrogerai lorsque vous serez vêtu. » Le corps s'agita dans le lit et la tête murmura « Mais je ne peux pas devant vous. » Le magistrat demanda « Pourquoi ça ?» L'autre balbutia « C'est que je suis tout nu. » Duroy se mit à ricaner et, ramassant une chemise tombée à terre, il la jeta sur la couche en criant « Allons donc, levez-vous. Puisque vous vous êtes déshabillé devant ma femme, vous pouvez bien vous habiller devant moi. » Puis il tourna le dos et revint vers la cheminée. Madeleine avait retrouvé son sang-froid et, voyant tout perdu, elle était prête à tout oser. Une audace de bravade faisait briller son œil, et, roulant un morceau de papier, elle alluma, comme pour une réception, les 10 bougies des vilains candélabres posés au coin de la cheminée. Puis elle s'adossa au marbre, et, tendant au feu mourant un de ses pieds nus, qui soulevait par derrière son jupon à peine arrêté sur les hanches, elle prit une cigarette dans un étui de papier rose, l'enflamma et se mit à fumer. Le commissaire était revenu vers elle, attendant que son complice fût debout. Elle demanda avec insolence « Vous faites souvent ce métier-là, monsieur ?» Il répondit gravement « Le moins possible, madame. » Elle lui souriait sous le nez. « Je vous en félicite, ça n'est pas propre. » Elle affectait de ne pas regarder, de ne pas voir son mari. Mais le monsieur du lit s'habillait. Il avait passé son pantalon, chaussé ses bottines, et il se rapprocha en endossant son gilet. L'officier de police se tourna vers lui. « Maintenant, monsieur, voulez-vous me dire qui vous êtes ?» L'autre ne répondit pas. Le commissaire prononça « Je me vois forcé de vous arrêter. » Alors l'homme s'écria brusquement « Ne me touchez pas, je suis inviolable !» Duroy s'élança vers lui comme pour le terrasser, et il lui grogna dans la figure. « Il y a flagrant délit, flagrant délit. Je peux vous faire arrêter si je veux. Oui, je le peux. » Puis d'un ton vibrant, « Cet homme s'appelle Laroche Mathieu, ministre des Affaires étrangères. » Le commissaire de police recula, stupéfait, et balbutiant. « En vérité, monsieur, voulez-vous me dire qui vous êtes, à la fin ?» L'homme se décida, et avec force. « Pour une fois, ce misérable-là n'a point menti. Je me nomme, en effet, Laroche Mathieu, ministre. » Puis, tendant le bras vers la poitrine de Georges, où apparaissait, comme une lueur, un petit point rouge, il ajouta « Et le gredin que voici porte sur son habit la croix d'honneur que je lui ai donnée. » Duroy était devenu livide. D'un geste rapide, il arracha de sa boutonnière la courte flamme de ruban et, la jetant dans la cheminée, « Voilà ce que vaut une décoration qui vient de salauds de votre espèce. » Ils étaient face à face, les dents près des dents, exaspérés, les poings serrés, l'un maigre et la moustache au vent, l'autre gras et la moustache en croc. Le commissaire passa vivement entre les deux et, les écartant avec ses mains, « Messieurs, vous vous oubliez,
vous manquez de dignité. » Ils se turent et se tournèrent les talons. Madeleine, immobile, fumait toujours en souriant. L'officier de police reprit « Monsieur le ministre, je vous ai surpris seul avec Madame Duroy, que voici. Vous couchez, elle presque nue, vos vêtements étant jetés pêle-mêle à travers l'appartement. Cela constitue un flagrant délit d'adultère. Vous ne pouvez nier l'évidence. Qu'avez-vous à répondre ?» Laroche-Mathieu murmura « Je n'ai rien à dire. Faites votre devoir. » Le commissaire s'adressa à Madeleine. « Avouez-vous, madame, que monsieur soit votre amant ?» Elle prononça crânement. « Je ne le nie pas. Il est mon amant. » « Cela suffit. » Puis le magistrat prit quelques notes sur l'état et la disposition du logis. Comme il finissait d'écrire, le ministre, qui avait achevé de s'habiller et qui attendait, le paletot sur le bras, le chapeau à la main, demanda « Avez-vous encore besoin de moi, monsieur? Que dois-je faire? Puis-je me retirer ?» Duroy se retourna vers lui et, souriant avec insolence, « Pourquoi donc? Nous avons fini. Vous pouvez vous recoucher, monsieur. Nous allons vous laisser seul. » Et, posant le doigt sur le bras de l'officier de police, « Retirons-nous, monsieur le commissaire. Nous n'avons plus rien à faire en ce lieu. » Un peu surpris, le magistrat le suivit, mais sur le seuil de la chambre, Georges s'arrêta pour le laisser passer. L'autre s'y refusait, par cérémonie. Duroy insistait. « Passez donc, monsieur. » Le commissaire dit « Après vous. » Alors le journaliste salua et, sur le ton d'une politesse ironique, « C'est votre tour, monsieur le commissaire de police. Je suis presque chez moi, ici. » Puis il referma la porte doucement, avec un air de discrétion. 1 heure plus tard, Georges Duroy entrait dans les bureaux de la Vie française. M. Walter était déjà là, car il continuait à diriger et à surveiller avec sollicitude son journal, qui avait pris une extension énorme et qui favorisait beaucoup les opérations grandissantes de sa banque. Le directeur leva la tête et demanda « Tiens, vous voici. Vous semblez tout drôle. Pourquoi n'êtes-vous pas venu dîner à la maison? D'où sortez-vous donc ?» Le jeune homme, qui était sûr de son effet, déclara, en pesant sur chaque mot, « Je viens de jeter bas le ministre des Affaires étrangères. » L'autre crut qu'il plaisantait. « De jeter bas? Comment? »« Je vais changer le cabinet, voilà tout. Il n'est pas trop tôt de chasser cette charogne. » Le vieux, stupéfait, crut que son chroniqueur était gris. Il murmura « Voyons, vous déraisonnez. » « Pas du tout. Je viens de surprendre M. Laroche-Mathieu en flagrant délit d'adultère avec ma femme. Le commissaire de police a constaté la chose. Le ministre est foutu. » Walter, interdit, releva tout à fait ses lunettes sur son front et demanda « Vous ne vous moquez pas de moi ?»« Pas du tout. Je vais même faire un écho là-dessus. »« Mais alors, que voulez-vous ?»« Jetez bas ce fripon, ce misérable, ce malfaiteur public. » Georges posa son chapeau sur un fauteuil, puis ajouta « Gare à ceux que je trouve sur mon chemin. Je ne pardonne jamais. » Le directeur hésitait encore à comprendre. Il murmura « Mais votre femme ?» « Ma demande en divorce sera faite dès demain matin. Je la renvoie à feu Forestier. »« Vous voulez divorcer ?» Parbleu, j'étais ridicule, mais il me fallait faire la bête pour les surprendre. Ça y est, je suis maître de la situation. Monsieur Walter n'en revenait pas, et il regardait Duroy avec des yeux effarés, pensant « Bigre, c'est un gaillard bon à ménager. » Georges reprit « Me voici libre. J'ai une certaine fortune. Je me présenterai aux élections, au renouvellement d'octobre, dans mon pays où je suis fort connu. Je ne pouvais pas me poser ni me faire respecter avec cette femme qui était suspecte à tout le monde.
Elle m'avait pris comme un niais, elle m'avait enjôlé et capturé. Mais depuis que je savais son jeu, je la surveillais, la gredine. » Il se mit à rire et ajouta « C'est ce pauvre forestier qui était cocu. Cocu sans s'en douter, confiant et tranquille. Me voici débarrassé de la teigne qu'il m'avait laissée. J'ai les mains déliées. Maintenant, j'irai loin. » Il s'était mis à califourchon sur une chaise. Il répéta, comme s'il eût songé « J'irai loin. » Et le père Walter le regardait toujours de ses yeux découverts, ses lunettes restant relevées sur le front, et il se disait « Ouais, il ira loin, le gredin. » Georges se releva. « Je vais rédiger l'écho. Il faut le faire avec discrétion. Mais vous savez, il sera terrible pour le ministre. C'est un homme à la mer. On ne peut pas le repêcher. La vie française n'a plus d'intérêt à le ménager. » Le vieux hésita quelques instants, puis il en prit son parti. « Faites, dit-il. Tant pis pour ceux qui se fichent dans ces pétrins-là. » Chapitre 9. Trois mois s'étaient écoulés. Le divorce de Duroy venait d'être prononcé. Sa femme avait repris le nom de Forestier, et comme les Walter devaient partir le 15 juillet pour Trouville, on décida de passer une journée à la campagne avant de se séparer. On choisit un jeudi, et on se mit en route dès 9 heures du matin, dans un grand landau de voyage à 6 places, attelé en poste à 4 chevaux. On allait déjeuner à Saint-Germain, au pavillon Henri IV. Bel-Ami avait demandé à être le seul homme de la partie, car il ne pouvait supporter la présence et la figure du marquis de Cazolles. Mais au dernier moment, il fut décidé que le comte de Latour-Ivelin serait enlevé au saut du lit. On l'avait prévenu la veille. La voiture remonta au grand trot l'avenue des Champs-Élysées, puis traversa le bois de Boulogne. Il faisait un admirable temps d'été, pas trop chaud. Les hirondelles traçaient sur le bleu du ciel de grandes lignes courbes qu'on croyait voir encore quand elles étaient passées. Les trois femmes se tenaient au fond du landau, la mère entre ses deux filles et les trois hommes à reculons, Walter entre les deux invités. On traversa la Seine, on contourna le mont Valérien, puis on gagna Bougival pour longer ensuite la rivière jusqu'au Pec. Le comte de Latour-Ivelin, un homme un peu mûr, à longs favoris légers, dont le moindre souffle d'air agitait les pointes, ce qui faisait dire à Duroy « Il obtient de jolis effets de vent dans sa barbe », contemplait Rose tendrement. Ils étaient fiancés depuis 1 mois. Georges, fort pâle, regardait souvent Suzanne, qui était pâle aussi. Leurs yeux se rencontraient, semblaient se concerter, se comprendre, échanger secrètement une pensée, puis se fuyaient. Madame Walter était tranquille, heureuse. Le déjeuner fut long. Avant de repartir pour Paris, Georges proposa de faire un tour sur la terrasse. On s'arrêta d'abord pour admirer la vue. Tout le monde se mit en ligne le long du mur, et on s'extasia sur l'étendue de l'horizon. La Seine, au pied d'une longue colline, coulait vers Maison Laffitte comme un immense serpent couché dans la verdure. À droite, sur le sommet de la côte, l'aqueduc de Marly projetait sur le ciel son profil énorme de chenilles à grandes pattes, et Marly disparaissait au-dessous dans un épais bouquet d'arbres. Par la plaine immense qui s'étendait en face, on voyait des villages de place en place. Les pièces d'eau du Vésinet faisaient des taches nettes et propres dans la maigre verdure de la petite forêt. À gauche, tout au loin, on apercevait, en l'air, le clocher pointu de Sartrouville. Walter déclara « On ne peut trouver nulle part au monde un semblable panorama. Il n'y en a pas un pareil en Suisse. » Puis on se mit en marche, doucement, pour faire une promenade
et jouir un peu de cette perspective. Georges et Suzanne restèrent en arrière. Dès qu'ils furent écartés de quelques pas, il lui dit d'une voix basse et contenue « Suzanne, je vous adore, je vous aime à en perdre la tête. » Elle murmura « Moi aussi, belle amie. » Il reprit « Si je ne vous ai pas pour femme, je quitterai Paris et ce pays. » Elle répondit « Essayez donc de me demander à papa. Peut-être qu'il voudra bien. » Il eut un petit geste d'impatience. « Non, je vous le répète pour la 10e fois, c'est inutile. On me fermera la porte de votre maison, on m'expulsera du journal, et nous ne pourrons plus même nous voir. Voilà le joli résultat auquel je suis certain d'arriver par une demande en règle. On vous a promise au marquis de Cazolles. On espère que vous finirez par dire « Oui », et on attend. » Elle demanda « Qu'est-ce qu'il faut faire, alors ?» Il hésitait, la regardant de côté. « M'aimez-vous assez pour commettre une folie ?» Elle répondit résolument « Oui. » « Une grande folie ?»« Oui. » « La plus grande des folies ?»« Oui. » « Aurez-vous assez de courage pour braver votre père et votre mère ?»« Oui. » « Bien vrai ? » ?»« Oui. » « Eh bien, il y a un moyen, un seul. Il faut que la chose vienne de vous et pas de moi. Vous êtes une enfant gâtée, on vous laisse tout dire, on ne s'étonnera pas trop d'une audace de plus de votre part. Écoutez donc, ce soir, en rentrant, vous irez trouver votre maman d'abord, votre maman toute seule, et vous lui avouerez que vous voulez m'épouser. Elle aura une grosse émotion et une grosse colère. Suzanne l'interrompit. « Oh, maman voudra bien ?» Il reprit vivement. « Non, vous ne la connaissez pas. Elle sera plus fâchée et plus furieuse que votre père. Vous verrez comme elle refusera. Mais vous tiendrez bon, vous ne céderez pas. Vous répéterez que vous voulez m'épouser, moi seul, rien que moi. Le ferez-vous ? » ?»« Je le ferai. » »« Et en sortant de chez votre mère, vous direz la même chose à votre père, d'un air très sérieux et très décidé. »« Oui, oui. Et puis ? » ?»« Et puis, c'est là que ça devient grave. Si vous êtes résolu, bien résolu, bien résolu, à être ma femme, ma chère, chère petite Suzanne, je vous enlèverai. » Elle eut une grande secousse de joie et faillit battre des mains. « Oh, quel bonheur! Vous m'enlèverez? Quand ça m'enlèverez-vous » Toute la vieille poésie, des enlèvements nocturnes, des chaises de poste, des auberges, toutes les charmantes aventures des livres lui passèrent d'un coup dans l'esprit, comme un songe enchanteur prêt à se réaliser. Elle répéta « Quand ça m'enlèverez-vous » Il répondit très bas « Mais ce soir, cette nuit ?» Elle demanda, frémissante « Et où irons-nous » Ça, c'est mon secret. Réfléchissez à ce que vous faites. Songez bien qu'après cette fuite, vous ne pourrez plus être que ma femme. C'est le seul moyen, mais il est très dangereux pour vous. Elle déclara « Je suis décidée. Où vous retrouverai-je ? Vous pouvez sortir de l'hôtel toute seule ? Oui, je sais ouvrir la petite porte. Eh bien, quand le concierge sera couché, vers minuit, venez me rejoindre, place de la Concorde. Vous me trouverez dans un fiacre, arrêté en face du ministère de la Marine. J'irai. Bien vrai ? Bien vrai. » Il lui prit la main et la serra. « Oh, que je vous aime, comme vous êtes bonne et brave. Alors vous ne voulez pas épouser monsieur de Cazolles ? Oh non ! Votre père s'est beaucoup fâché quand vous avez dit non. Oh, je crois bien, il voulait me remettre au couvent. Vous voyez qu'il est nécessaire d'être énergique. Je le serai. » Elle regardait le vaste horizon, la tête pleine de cette idée d'enlèvement. Elle irait plus loin que là-bas.
avec lui. Elle serait enlevée. Elle était fière de ça. Elle ne songeait guère à sa réputation, à ce qui pourrait lui arriver d'infâme. Le savait-elle même? Le soupçonnait-elle? Madame Walter, se retournant, cria « Mais viens donc, petite! Qu'est-ce que tu fais avec Bel-Ami » Ils rejoignirent les autres. On parlait des bains de mer, où on serait bientôt. Puis, on revint par Chatou pour ne pas refaire la même route. Georges ne disait plus rien. Il songeait. Donc, si cette petite avait un peu d'audace, il allait réussir, enfin. Depuis 3 mois, il l'enveloppait dans l'irrésistible filet de sa tendresse. Il la séduisait, la captivait, la conquérait. Il s'était fait aimer par elle comme il savait se faire aimer. Il avait cueilli sans peine son âme légère de poupée. Il avait obtenu d'abord qu'elle refusât M. de Cazolles. Il venait d'obtenir qu'elle s'enfuit avec lui, car il n'y avait pas d'autre moyen. Madame Walter, il le comprenait bien, ne consentirait jamais à lui donner sa fille. Elle l'aimait encore, elle l'aimerait toujours, avec une violence intraitable. Il la contenait par sa froideur calculée, mais il la sentait rongée par une passion impuissante et vorace. Jamais il ne pourrait la fléchir, jamais elle n'admettrait qu'il prît Suzanne. Mais, une fois qu'il tiendrait la petite au loin, il traiterait de puissance à puissance avec le père. Pensant à tout cela, il répondait par phrases hachées aux choses qu'on lui disait et qu'il n'écoutait guère. Il parut revenir à lui lorsqu'on rentra dans Paris. Suzanne aussi songeait. Et le grelot des 4 chevaux sonnait dans sa tête, lui faisait voir des grandes routes infinies sous des clairs de lune éternels, des forêts sombres traversées, des auberges au bord du chemin, et la hâte des hommes d'écurie à changer l'attelage, car tout le monde devine qu'ils sont poursuivis. Quand le landau fut arrivé dans la cour de l'hôtel, on voulut retenir Georges à dîner. Il refusa et revint chez lui. Après avoir un peu mangé, il mit de l'ordre dans ses papiers, comme s'il allait faire un grand voyage. Il brûla des lettres compromettantes, en cacha d'autres, écrivit à quelques amis. De temps en temps, il regardait la pendule en pensant « ça doit chauffer là-bas », et une inquiétude le mordait au cœur. S'il allait échouer, mais que pouvait-il craindre? Il se tirerait toujours d'affaire. Pourtant, c'était une grosse partie qu'il jouait ce soir-là. Il ressortit vers 11 heures, erra quelque temps, prit un fiacre et se fit arrêter place de la Concorde, le long des arcades du ministère de la Marine. De temps en temps, il enflammait une allumette pour regarder l'heure à sa montre. Quand il vit approcher minuit, son impatience devint fiévreuse. À tout moment, il passait la tête à la portière pour regarder. Une horloge lointaine sonna 12 coups, puis une autre plus près, puis 2 ensemble, puis une dernière très loin. Quand celle-là eut cessé de tinter, il pensa « c'est fini, c'est raté, elle ne viendra pas ». Il était cependant résolu à demeurer jusqu'au jour. Dans ces cas-là, il faut être patient. Il entendit encore sonner le quart, puis la demi, puis les 3/4. Et toutes les horloges répétèrent 1 heure, comme elles avaient annoncé minuit. Il n'attendait plus. Il restait, creusant sa pensée, pour deviner ce qui avait pu arriver. Tout à coup, une tête de femme passa par la portière et demanda « Êtes-vous là, bel ami ?» Il eut un sursaut et une suffocation. « C'est vous, Suzanne ?»« Oui, c'est moi. » Il ne parvenait point à tourner la poignée assez vite et répétait « Ah, c'est vous, entrez !» Elle entra et se laissa tomber contre lui. Il cria au cocher « Allez,
et le fiacre se mit en route. Elle haletait, sans parler. Il demanda « Eh bien, comment ça s'est-il passé ?» Alors elle murmura, presque défaillante « Oh, ça a été terrible, chez maman surtout. » Il était inquiet et frémissant. « Votre maman, qu'est-ce qu'elle a dit? Contez-moi ça. » « Oh, ça a été affreux. Je suis entré chez elle et je lui ai récité ma petite affaire que j'avais bien préparée. Alors elle a pâli, puis elle a crié « Jamais, jamais !» Moi, j'ai pleuré, je me suis fâché, j'ai juré que je n'épouserais que vous. J'ai cru qu'elle allait me battre. Elle est devenue comme folle. Elle a déclaré qu'on me renverrait au couvent dès le lendemain. Je ne l'avais jamais vue comme ça, jamais. Alors papa est arrivé en l'entendant débiter toutes ces sottises. Il ne s'est pas fâché tant qu'elle, mais il a déclaré que vous n'étiez pas un assez beau parti. Comme il m'avait mise en colère aussi, j'ai crié plus fort qu'eux, et papa m'a dit de sortir, avec un air dramatique qui ne lui allait pas du tout. C'est ce qui m'a décidé à me sauver avec vous. Me voilà. Où allons-nous ? Il avait enlacé sa taille doucement, et il écoutait de toutes ses oreilles, le cœur battant, une rancune haineuse s'éveillant en lui contre ces gens. Mais il la tenait, leur fille. Il verrait à présent. Il répondit « Il est trop tard pour prendre le train. Cette voiture-là va donc nous conduire à Sèvres, où nous passerons la nuit. Et demain, nous partirons pour La Roche-Guyon. C'est un joli village, au bord de la Seine, entre Mantes et Bonnières. » Elle murmura « C'est que je n'ai pas d'effet, je n'ai rien. » Il sourit avec insouciance. « Bah, nous nous arrangerons là-bas. » Le fiacre roulait le long des rues. Georges prit une main de la jeune fille et se mit à la baiser, lentement, avec respect. Il ne savait que lui raconter, n'étant guère accoutumé aux tendresses platoniques. Mais soudain, il crut s'apercevoir qu'elle pleurait. Il demanda avec terreur « Qu'est-ce que vous avez, ma chère petite ?» Elle répondit d'une voix toute mouillée « C'est ma pauvre maman qui ne doit pas dormir à cette heure. Si elle s'est aperçue de mon départ... » Sa mère, en effet, ne dormait pas. Aussitôt Suzanne sortit de sa chambre, Madame Walter était restée en face de son mari. Elle demanda, éperdue, atterrée. « Mon Dieu, qu'est-ce que cela veut dire ?» Walter cria, furieux. « Ça veut dire que cet intrigant l'a enjôlé. C'est lui qui a fait refuser Cazolles. Et il trouve la dot bonne, parbleu !» Il se mit à marcher avec rage à travers l'appartement et reprit. « Tu l'attirais sans cesse aussi, toi. Tu le flattais, tu le cajolais. Tu n'avais pas assez de chatterie pour lui. C'était bel ami par-ci, bel ami par-là, du matin au soir. Te voilà payé. » Elle murmura, livide. « Moi, je l'attirais ?» Il lui vociféra dans le nez. « Oui, toi, vous êtes toute folle de lui, la Marelle, Suzanne et les autres. Crois-tu que je ne voyais pas que tu ne pouvais point rester 2 jours sans le faire venir ici ?» Elle se dressa, tragique. « Je ne vous permettrai pas de me parler ainsi. Vous oubliez que je n'ai pas été élevé, comme vous, dans une boutique. » Il demeura d'abord immobile et stupéfait, puis il lâcha un « Nom de Dieu !» furibond, et il sortit en tapant la porte. Dès qu'elle fut seule, elle alla, par instinct, vers la glace, pour se regarder, comme pour voir si rien n'était changé en elle, tant ce qui lui arrivait lui paraissait impossible, monstrueux. Suzanne était amoureuse de Bel-Ami, et Bel-Ami voulait épouser Suzanne. Non, elle s'était trompée, ce n'était pas vrai. La fillette avait eu une toquade bien naturelle pour ce beau garçon. Elle avait espéré qu'on le lui donnerait pour mari. Elle avait fait son petit coup de tête. Mais lui ne pouvait pas être complice de ça. Elle réfléchissait, troublée comme on l'est devant les grandes catastrophes. Non,
Bel-Ami ne devait rien savoir de l'escapade de Suzanne. Et elle songea longtemps à la perfidie et à l'innocence possible de cet homme. Quel misérable s'il avait préparé le coup! Et qu'arriverait-il? Que de dangers et de tourments elle prévoyait. S'il ne savait rien, tout pouvait s'arranger encore. On ferait un voyage avec Suzanne pendant 6 mois, et ce serait fini. Mais comment pourrait-elle le revoir, elle, ensuite? Car elle l'aimait toujours. Cette passion était entrée en elle à la façon de ces pointes de flèches qu'on ne peut plus arracher. Vivre sans lui était impossible, autant mourir. Sa pensée s'égarait dans ses angoisses et dans ses incertitudes. Une douleur commençait à poindre dans sa tête. Ses idées devenaient pénibles, troubles, lui faisaient mal. Elle s'énervait à chercher, s'exaspérait de ne pas savoir. Elle regarda sa pendule. Il était 1 heure passée. Elle se dit « Je ne peux pas rester ainsi. Je deviens folle. Il faut que je sache. Je vais réveiller Suzanne pour l'interroger. » Et elle s'en alla, déchaussée pour ne pas faire de bruit, une bougie à la main, vers la chambre de sa fille. Elle l'ouvrit bien doucement, entra, regarda le lit. Il n'était pas défait. Elle ne comprit point d'abord et pensa que la fillette discutait encore avec son père. Mais aussitôt, un soupçon horrible l'effleura, et elle courut chez son mari. Elle y arriva d'un élan, blême et haletante. Il était couché et lisait encore. Il demeura effaré. « Eh bien, quoi? Qu'est-ce que tu as ?» Elle balbutiait. « As-tu vu Suzanne ?»« Moi? Non, pourquoi ?»« Elle est partie. Elle n'est pas dans sa chambre. » Il sauta d'un bond sur le tapis, chaussa ses pantoufles et, sans caleçon, la chemise au vent, il se précipita à son tour vers l'appartement de sa fille. Dès qu'il l'eut vue, il ne conserva point de doute. Elle s'était enfuie. Il tomba sur un fauteuil et posa sa lampe par terre devant lui. Sa femme l'avait rejoint. Elle bégaya. « Eh bien ?» Il n'avait plus la force de répondre. Il n'avait plus de colère. Il gémit. « C'est fait. Il la tient. Nous sommes perdus. » Elle ne comprenait pas. « Comment perdus ?»« Eh oui, parbleu. Il faut bien qu'il l'épouse maintenant. » Elle poussa une sorte de cri de bête. « Lui? Jamais? Tu es donc fou !» Il répondit tristement. « Ça ne sert à rien de hurler. Il l'a enlevée, il l'a déshonorée. Le mieux est encore de la lui donner. En s'y prenant bien, personne ne saura cette aventure. » Elle répéta, secouée d'une émotion terrible. « Jamais, jamais il n'aura Suzanne. Jamais je ne consentirai. » Walter murmura avec accablement. « Mais il l'a, c'est fait, et il la gardera et la cachera tant que nous n'aurons point cédé. Donc, pour éviter le scandale, il faut céder tout de suite. » Sa femme, déchirée par une inavouable douleur, répéta « Non, non, jamais je ne consentirai. » Il reprit, s'impatientant. « Mais il n'y a pas à discuter, il le faut. Oh, le gredin, comme il nous a joué. Il est fort tout de même. Nous aurions pu trouver beaucoup mieux comme position, mais pas comme intelligence et comme avenir. C'est un homme d'avenir. Il sera député et ministre. » Madame Walter déclara avec une énergie farouche. « Jamais je ne lui laisserai épouser Suzanne. Tu entends? Jamais. » Il finit par se fâcher et par prendre en homme pratique la défense de Bel-Ami. « Mais tais-toi donc. Je te répète qu'il le faut absolument. Et qui sait? Peut-être ne le regretterons-nous pas. Avec les êtres de cette trempe-là, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Tu as vu comme il a jeté bas en 3 articles, ce niais de Laroche-Mathieu, et comme il l'a fait avec dignité.
ce qui était rudement difficile dans sa situation de mari. Enfin, nous verrons. Toujours est-il que nous sommes pris. Nous ne pouvons plus nous tirer de là. » Elle avait envie de crier, de se rouler par terre, de s'arracher les cheveux. Elle prononça encore, d'une voix exaspérée, « Il ne l'aura pas. Je ne veux pas. » Walter se leva, ramassa sa lampe, reprit. « Tiens, tu es stupide, comme toutes les femmes. Vous n'agissez jamais que par passion. Vous ne savez pas vous plier aux circonstances. Vous êtes stupide. Moi, je te dis qu'il l'épousera. Il le faut. » Et il sortit, entraînant ses pantoufles. Il traversa, fantôme comique en chemise de nuit, le large corridor du vaste hôtel endormi, et rentra, sans bruit, dans sa chambre. Madame Walter restait debout, déchirée par une intolérable douleur. Elle ne comprenait pas encore bien, d'ailleurs. Elle souffrait seulement. Puis il lui sembla qu'elle ne pourrait pas demeurer là, immobile, jusqu'au jour. Elle sentait en elle un besoin violent de se sauver, de courir devant elle, de s'en aller, de chercher de l'aide, d'être secourue. Elle cherchait qui elle pourrait bien appeler à elle. Quel homme? Elle n'en trouvait pas. Un prêtre? Oui, un prêtre. Elle se jetterait à ses pieds, lui avouerait tout, lui confesserait sa faute et son désespoir. Il comprendrait, lui, que ce misérable ne pouvait pas épouser Suzanne, et il empêcherait cela. Il lui fallait un prêtre, tout de suite. Mais où le trouver? Où aller? Pourtant, elle ne pouvait rester ainsi. Alors, passa devant ses yeux, ainsi qu'une vision, l'image sereine de Jésus marchant sur les flots. Elle le vit comme elle le voyait en regardant le tableau. Donc il l'appelait, il lui disait « Venez à moi, venez vous agenouiller à mes pieds, je vous consolerai et je vous inspirerai ce qu'il faut faire. » Elle prit sa bougie, sortit et descendit pour gagner la serre. Le Jésus était tout au bout, dans un petit salon qu'on fermait par une porte vitrée, afin que l'humidité des terres ne détériorât point la toile. Cela faisait une sorte de chapelle dans une forêt d'arbres singuliers. Quand madame Walter entra dans le jardin d'hiver, ne l'ayant jamais vu que plein de lumière, elle demeura saisie devant sa profondeur obscure. Les lourdes plantes des pays chauds épaississaient l'atmosphère de leur haleine pesante. Et, les portes n'étant plus ouvertes, l'air de ce bois étrange, enfermé sous un dôme de verre, entrait dans la poitrine avec peine, étourdissait, grisait, faisait plaisir et mal, donnait à la chair une sensation confuse de volupté énervante et de mort. La pauvre femme marchait doucement, émue par les ténèbres où apparaissait, à la lueur errante de sa bougie, des plantes extravagantes, avec des aspects de monstres, des apparences d'êtres, des difformités bizarres. Tout d'un coup, elle aperçut le Christ. Elle ouvrit la porte qui le séparait d'elle et tomba sur les genoux. Elle le pria, d'abord éperdument, balbutiant des mots d'amour, des invocations passionnées et désespérées. Puis, l'ardeur de son appel se calmant, elle leva les yeux vers lui et demeura saisie d'angoisse. Il ressemblait tellement à Bel-Ami, à la clarté tremblante de cette seule lumière l'éclairant à peine, et d'en bas, que ce n'était plus Dieu, c'était son amant qui la regardait. C'étaient ses yeux, son front, l'expression de son visage, son air froid et hautain. Elle balbutiait « Jésus, Jésus, Jésus !» Et le mot « Georges » lui venait aux lèvres. Tout à coup, elle pensa qu'à cette heure même, Georges, peut-être, possédait sa fille.
Il était seul avec elle, quelque part, dans une chambre. Lui, avec Suzanne. Elle répétait « Jésus, Jésus !» Mais elle pensait à eux, à sa fille et à son amant. Ils étaient seuls, dans une chambre, et c'était la nuit. Elle les voyait si nettement qu'ils se dressaient devant elle, à la place du tableau. Ils se souriaient, ils s'embrassaient. La chambre était sombre, le lit entr'ouvert. Elle se souleva pour aller vers eux, pour prendre sa fille par les cheveux et l'arracher de cette étreinte. Elle allait la saisir à la gorge, l'étrangler. Sa fille, qu'elle haïssait, sa fille qui se donnait à cet homme. Elle la touchait. Ses mains rencontrèrent la toile. Elle heurtait les pieds du Christ. Elle poussa un grand cri et tomba sur le dos. Sa bougie, renversée, s'éteignit. Que se passa-t-il ensuite? Elle rêva longtemps, des choses étranges, effrayantes. Toujours Georges et Suzanne passaient devant ses yeux, enlacés avec Jésus-Christ, qui bénissait leur horrible amour. Elle sentait vaguement qu'elle n'était point chez elle. Elle voulait se lever, fuir. Elle ne le pouvait pas. Une torpeur l'avait envahie, qui liait ses membres et ne lui laissait que sa pensée en éveil. Trouble, cependant, torturée par des images affreuses, irréelles, fantastiques, perdue dans un songe malsain, le songe étrange et parfois mortel que font entrer dans les cerveaux humains les plantes endormeuses des pays chauds, aux formes bizarres et aux parfums épais. Le jour venu, on ramassa Madame Walter. Étendue sans connaissance, presque asphyxiée, devant Jésus marchant sur les flots. Elle fut si malade qu'on craignit pour sa vie. Elle ne reprit que le lendemain l'usage complet de sa raison. Alors, elle se mit à pleurer. La disparition de Suzanne fut expliquée aux domestiques par un envoi brusque au couvent, et M. Walter répondit à une longue lettre de Duroy en lui accordant la main de sa fille. Bel-Ami avait jeté cette épître à la poste au moment de quitter Paris, car il l'avait préparée d'avance le soir de son départ. Il y disait, en termes respectueux, qu'il aimait depuis longtemps la jeune fille, que jamais aucun accord n'avait eu lieu entre eux, mais que, la voyant venir à lui, en toute liberté, pour lui dire « Je serai votre femme », il se jugeait autorisé à la garder, à la cacher même, jusqu'à ce qu'il eût obtenu une réponse des parents dont la volonté légale avait pour lui une valeur moindre que la volonté de sa fiancée. Il demandait que M. Walter répondît poste restante, un ami devant lui faire parvenir la lettre. Quand il eut obtenu ce qu'il voulait, il ramena Suzanne à Paris et la renvoya chez ses parents, s'abstenant lui-même de paraître avant quelque temps. Ils avaient passé 6 jours au bord de la Seine, à la Roche-Guyon. Jamais la jeune fille ne s'était tant amusée. Elle avait joué à la bergère. Comme il la faisait passer pour sa sœur, ils vivaient dans une intimité libre et chaste, une sorte de camaraderie amoureuse. Il jugeait habile de la respecter. Dès le lendemain de leur arrivée, elle acheta du linge et des vêtements de paysanne, et elle se mit à pêcher à la ligne, la tête couverte d'un immense chapeau de paille orné de fleurs des champs. Elle trouvait le pays délicieux. Il y avait là une vieille tour et un vieux château où l'on montrait d'admirables tapisseries. Georges, vêtu d'une vareuse, achetée toute faite chez un commerçant du pays, promenait Suzanne, soit à pied, le long des berges, soit en bateau. Ils s'embrassaient à tout moment, frémissant, elle innocente, et lui prêt à succomber. Mais il savait être fort, et quand il lui dit
Nous retournerons à Paris demain. Votre père m'accorde votre main. » Elle murmura naïvement. « Déjà ? Ça m'amusait tant d'être votre femme. » Chapitre 10. Il faisait sombre dans le petit appartement de la rue de Constantinople, car Georges Duroy et Clotilde de Marelle, s'étant rencontrés sous la porte, étaient entrés brusquement, et elle lui avait dit, sans lui laisser le temps d'ouvrir les persiennes, « Ainsi, tu épouses Suzanne Walter ?» Il avoua avec douceur et ajouta, « Tu ne le savais pas ?» Elle reprit, debout devant lui, furieuse, indignée, « Tu épouses Suzanne Walter. C'est trop fort, c'est trop fort. Voilà 3 mois que tu me cajoles pour me cacher ça. Tout le monde le sait, excepté moi. C'est mon mari qui me l'a appris. » Duroy se mit à ricaner, un peu confus tout de même, et, ayant posé son chapeau sur un coin de la cheminée, il s'assit dans un fauteuil. Elle le regardait bien en face, et elle dit d'une voix irritée et basse, « Depuis que tu as quitté ta femme, tu préparais ce coup-là, et tu me gardais gentiment comme maîtresse pour faire l'intérim. Quel gredin tu es !» Il demanda, « Pourquoi ça ? J'avais une femme qui me trompait, je l'ai surprise, j'ai obtenu le divorce, et j'en épouse une autre. Quoi de plus simple ?» Elle murmura, frémissante, « Oh, comme tu es roué et dangereux, toi !» Il se remit à sourire. « Parbleu, les imbéciles et les niais sont toujours des dupes. » Mais elle suivait son idée. « Comment j'aurais dû te deviner dès le commencement ? Mais non, je ne pouvais pas croire que tu serais crapule comme ça. » Il prit un air digne. « Je te prie de faire attention aux mots que tu emploies. » Elle se révolta contre cette indignation. « Quoi, tu veux que je prenne des gants pour te parler maintenant ? Tu te conduis avec moi comme un gueux depuis que je te connais, et tu prétends que je ne te le dise pas. Tu trompes tout le monde, tu exploites tout le monde, tu prends du plaisir et de l'argent partout, et tu veux que je te traite comme un honnête homme ?» Il se leva et, la lèvre tremblante, « Tais-toi, ou je te fais sortir d'ici. » Elle balbutia, « Sortir d'ici, sortir d'ici. Tu me ferais sortir d'ici, toi, toi !» Elle ne pouvait plus parler, tant elle suffoquait de colère, et brusquement, comme si la porte de sa fureur se fût brisée, elle éclata. « Sortir d'ici ! Tu oublies donc que c'est moi qui l'ai payé depuis le premier jour, ce logement-là. Ah oui, tu l'as bien pris à ton compte de temps en temps. Mais qui est-ce qui l'a loué? C'est moi. Qui est-ce qui l'a gardé? C'est moi. Et tu veux me faire sortir d'ici? Tais-toi donc, vaurien. Crois-tu que je ne sais pas comment tu as volé à Madeleine la moitié de l'héritage de Vaudrec? Crois-tu que je ne sais pas comment tu as couché avec Suzanne pour la forcer à t'épouser? » Il la saisit par les épaules et, la secouant entre ses mains, « Ne parle pas de celle-là, je te le défends. » Elle cria, « Tu as couché avec, je le sais. » Il eût accepté n'importe quoi, mais ce mensonge l'exaspérait. Les vérités qu'elle lui avait criées par le visage lui faisaient passer tout à l'heure des frissons de rage dans le cœur. Mais cette fausseté sur cette petite fille qui allait devenir sa femme éveillait, dans le creux de sa main, un furieux besoin de frapper. Il répéta « Tais-toi, prends garde, tais-toi !» Et il l'agitait comme on agite une branche pour en faire tomber les fruits. Elle hurla, décoiffée, la bouche grande ouverte, les yeux fous. « Tu as couché avec !» Il la lâcha et lui lança par la figure un tel soufflet qu'elle alla tomber contre le mur. Mais elle se retourna vers lui et, soulevée sur ses poignets,
vociféra encore une fois. « Tu as couché avec !» Il se rua sur elle et, la tenant sous lui, la frappa comme s'il tapait sur un homme. Elle se tut soudain et se mit à gémir sous les coups. Elle ne remuait plus. Elle avait caché sa figure dans l'angle du parquet et de la muraille, et elle poussait des cris plaintifs. Il cessa de la battre et se redressa. Puis il fit quelques pas par la pièce pour reprendre son sang-froid, et, une idée lui étant venue, il passa dans la chambre, emplit la cuvette d'eau froide et se trempa la tête dedans. Ensuite, il se lava les mains et il revint voir ce qu'elle faisait en s'essuyant les doigts avec soin. Elle n'avait point bougé. Elle restait étendue par terre, pleurant doucement. Il demanda « Auras-tu bientôt fini de larmoyer ?» Elle ne répondit pas. Alors il demeura debout au milieu de l'appartement, un peu gêné, un peu honteux, en face de ce corps allongé devant lui. Puis, tout à coup, il prit une résolution et saisit son chapeau sur la cheminée. « Bonsoir, tu remettras la clé au concierge quand tu seras prête. Je n'attendrai pas ton bon plaisir. » Il sortit, ferma la porte, pénétra chez le portier et lui dit « Madame est restée, elle s'en ira tout à l'heure. Vous direz au propriétaire que je donne congé pour le 1er octobre. Nous sommes au 16 août, je me trouve donc dans les limites. » Et il s'en alla à grands pas, car il avait des courses pressées à faire pour les derniers achats de la corbeille. Le mariage était fixé au 20 octobre, après la rentrée des chambres. Il aurait lieu à l'église de la Madeleine. On en avait beaucoup jasé, sans savoir au juste la vérité. Différentes histoires circulaient. On chuchotait qu'un enlèvement avait eu lieu, mais on n'était sûr de rien. D'après les domestiques, Madame Walter, qui ne parlait plus à son futur gendre, s'était empoisonnée de colère le soir où cette union avait été décidée, après avoir fait conduire sa fille au couvent à minuit. On l'avait ramenée presque morte. Assurément, elle ne se remettrait jamais. Elle avait l'air maintenant d'une vieille femme. Ses cheveux devenaient tout gris et elle tombait dans la dévotion, communiant tous les dimanches. Dans les premiers jours de septembre, la Vie française annonça que le baron Duroy de Cantel devenait son rédacteur en chef, M. Walter conservant le titre de directeur. Alors, on s'adjoignit un bataillon de chroniqueurs connus, des côtiers, de rédacteurs politiques, de critiques d'art et de théâtre, enlevés à force d'argent aux grands journaux, aux vieux journaux puissants et posés. Les anciens journalistes, les journalistes graves et respectables, ne haussaient plus les épaules en parlant de la vie française. Le succès rapide et complet avait effacé la mésestime des écrivains sérieux pour les débuts de cette feuille. Le mariage de son rédacteur en chef fut ce qu'on appelle un fait parisien, Georges Duroy et les Walter ayant soulevé beaucoup de curiosité depuis quelque temps. Tous les gens qu'on cite dans les Échos se promirent d'y aller. Cet événement eut lieu par un jour clair d'automne. Dès 8 heures du matin, tout le personnel de la Madeleine, étendant sur les marches du haut perron de cette église qui domine la rue Royale un large tapis rouge, faisait arrêter les passants, annonçait au peuple de Paris qu'une grande cérémonie allait avoir lieu. Les employés se rendant à leur bureau, les petites ouvrières, les garçons de magasin s'arrêtaient, regardaient et songeaient vaguement aux gens riches qui dépensaient tant d'argent pour s'accoupler. Vers 10 heures, les curieux commencèrent à stationner. Ils demeuraient là quelques minutes, espérant que peut-être ça commencerait tout de suite, puis ils s'en allaient. À 11 heures, des détachements de sergents de ville arrivèrent et se mirent presque aussitôt à faire circuler la foule, car des attroupements se formaient à chaque instant. Les premiers invités apparurent bientôt, ceux qui voulaient être bien placés pour tout voir. Ils prirent les chaises en bordure, le long de la nef centrale. Peu à peu, il en venait d'autres, des femmes qui faisaient un bruit d'étoffe,
un bruit de soie, des hommes sévères, presque tous chauves, marchant avec une correction mondaine, plus graves encore en ce lieu. L'église s'emplissait lentement. Un flot de soleil entrait par l'immense porte ouverte, éclairant les premiers rangs d'amis. Dans le chœur, qui semblait un peu sombre, l'autel couvert de cierges faisait une clarté jaune, humble et pâle, en face du trou de lumière de la grande porte. On se reconnaissait, on s'appelait d'un signe, on se réunissait par groupes. Les hommes de lettres, moins respectueux que les hommes du monde, causaient à mi-voix. On regardait les femmes. Norbert de Varenne, qui cherchait un ami, aperçut Jacques Rival vers le milieu des lignes de chaises, et il le rejoignit. « Eh bien, dit-il, l'avenir est au malin. » L'autre, qui n'était point envieux, répondit « Tant mieux pour lui, sa vie est faite. » Et ils se mirent à nommer les figures aperçues. Rival demanda « Savez-vous ce qu'est devenue sa femme ?» Le poète sourit. « Oui et non. Elle vit très retirée, m'a-t-on dit, dans le quartier Montmartre. Mais il y a un mais. Je lis depuis quelque temps, dans la Plume, des articles politiques qui ressemblent terriblement à ceux de Forestier et de Duroy. Ils sont d'un nommé Jean Le Dol, un jeune homme, beau garçon, intelligent, de la même race que notre ami Georges, et qui a fait la connaissance de son ancienne femme, d'où j'ai conclu qu'elle aimait les débutants et les aimerait éternellement. Elle est riche, d'ailleurs. Vaudrec et La Roche-Mathieu n'ont pas été pour rien les assidus de la maison. Rival déclara « Elle n'est pas mal, cette petite Madeleine, très fine et très rouée. Elle doit être charmante, au découvert. Mais dites-moi, comment ça fait-il que Duroy se marie à l'église après un divorce prononcé ?» Norbert de Varenne répondit « Il se marie à l'église parce que, pour l'église, il n'était pas marié la première fois. » Comment ça ? Notre bel ami, par indifférence ou par économie, avait jugé la mairie suffisante en épousant Madeleine Forestier. Il s'était donc passé de bénédiction ecclésiastique, ce qui constituait, pour notre Sainte Mère l'Église, un simple état de concubinage. Par conséquent, il arrive devant elle, aujourd'hui, en garçon, et elle lui prête toutes ses pompes, qui coûteront cher au père Walter. La rumeur de la foule accrue grandissait sous la voûte. On entendait des voix qui parlaient presque haut. On se montrait des hommes célèbres qui posaient, contents d'être vus, et gardant avec soin leur maintien adopté devant le public, habitués à se montrer ainsi dans toutes les fêtes, dont ils étaient, leur semblait-il, les indispensables ornements, les bibelots d'art. Rival reprit « Dites donc, mon cher, vous qui allez souvent chez le patron, est-ce vrai que Madame Walter et Duroy ne se parlent jamais plus ?»« Jamais. Elle ne voulait pas lui donner la petite, mais il tenait le père par des cadavres découverts, paraît-il, des cadavres enterrés au Maroc. Il a donc menacé le vieux de révélations épouvantables. Walter s'est rappelé l'exemple de La Roche-Mathieu et il a cédé tout de suite. Mais la mère, entêtée comme toutes les femmes, a juré qu'elle n'adresserait plus la parole à son gendre. Ils sont rudement drôles, en face l'un de l'autre. Elle a l'air d'une statue, de la statue de la vengeance. Et il est fort gêné, lui, bien qu'il fasse bonne contenance, car il sait se gouverner, celui-là. Des confrères venaient leur serrer la main. On entendait des bouts de conversation politique, et, vague comme le bruit d'une mer lointaine, le grouillement du peuple amassé devant l'église
entrait par la porte avec le soleil, montait sous la voûte, au-dessus de l'agitation plus discrète du public d'élite massé dans le temple. Tout à coup, le Suisse frappa 3 fois le pavé du bois de sa hallebarde. Toute l'assistance se retourna avec un long froufrou de jupe et un remuement de chaise. Et la jeune femme apparut, au bras de son père, dans la vive lumière du portail. Elle avait toujours l'air d'un joujou, d'un délicieux joujou blanc, coiffé de fleurs d'oranger. Elle demeura quelques instants sur le seuil, puis, quand elle fit son premier pas dans la nef, les orgues poussèrent un cri puissant, annoncèrent l'entrée de la mariée avec leur grande voix de métal. Elle s'en venait, la tête baissée, mais point timide, vaguement émue, gentille, charmante, une miniature d'épousée. Les femmes souriaient et murmuraient en la regardant passer. Les hommes chuchotaient « exquise, adorable ». Monsieur Walter marchait avec une dignité exagérée, un peu pâle, les lunettes d'aplomb sur le nez. Derrière eux, 4 demoiselles d'honneur, toutes les 4 vêtues de rose, et jolies toutes les 4, formaient une cour à ce bijou de reine. Les garçons d'honneur, bien choisis, conformes au type, allaient d'un pas qui semblait réglé par un maître de ballet. Madame Walter les suivait, donnant le bras au père de son autre gendre, au marquis de la Tour Yvelin, âgé de 72 ans. Elle ne marchait pas, elle se traînait, prête à s'évanouir à chacun de ses mouvements en avant. On sentait que ses pieds se collaient aux dalles, que ses jambes refusaient d'avancer, que son cœur battait dans sa poitrine comme une bête qui bondit pour s'échapper. Elle était devenue maigre. Ses cheveux blancs faisaient paraître, plus blême encore et plus creux, son visage. Elle regardait devant elle pour ne voir personne, pour ne songer peut-être qu'à ce qui la torturait. Puis Georges Duroy parut avec une vieille dame inconnue. Il levait la tête, sans détourner non plus ses yeux fixes, durs, sous ses sourcils un peu crispés. Sa moustache semblait irritée sur sa lèvre. On le trouvait fort beau garçon. Il avait l'allure fière, la taille fine, la jambe droite. Il portait bien son habit que tachait, comme une goutte de sang, le petit ruban rouge de la Légion d'honneur. Puis venaient les parents, Rose avec le sénateur Rissolin. Elle était mariée depuis 6 semaines. Le comte de la Tour Yvelin accompagnait la vicomtesse de Percemur. Enfin, ce fut une procession bizarre, des alliés ou amis de Duroy, qui l'avaient présenté dans sa nouvelle famille, gens connus de l'entremonde parisien, qui sont tout de suite les intimes et à l'occasion les cousins éloignés des riches parvenus, gentilshommes déclassés, ruinés, tachés, mariés parfois, ce qui est pis. C'était M. de Bellevigne, le marquis de Banjolin, le comte et la comtesse de Ravenel, le duc de Ramorano, le prince Kravalov, le chevalier Valréali, puis des invités de Walter, le prince de Guerche, le duc et la duchesse de Ferracine, la belle marquise des Dunes. Quelques parents de madame Walter gardaient un air comme il faut de province au milieu de ce défilé. Et toujours, les orgues chantaient, poussaient par l'énorme monument les accents ronflants et rythmés de leur gorge luisante, qui crient au ciel la joie ou la douleur des hommes. On referma les grands battants de l'entrée, et tout à coup, il fit sombre, comme si on venait de mettre à la porte le soleil. Maintenant, Georges était agenouillé à côté de sa femme dans le chœur, en face de l'autel illuminé. Le nouvel évêque de Tanger, crosse en main, mitre en tête, apparut, sortant de la sacristie,
pour les unir au nom de l'Éternel. Il posa les questions d'usage, échangea les anneaux, prononça les paroles qui lient comme des chaînes, et il adressa aux nouveaux époux une allocution chrétienne. Il parla de la fidélité longuement, en termes pompeux. C'était un gros homme de grande taille, un de ces beaux prélats chez qui le ventre est une majesté. Un bruit de sanglots fit retourner quelques têtes. Madame Walter pleurait, la figure dans ses mains. Elle avait dû céder. Qu'aurait-elle fait? Mais depuis le jour où elle avait chassé de sa chambre sa fille revenue, en refusant de l'embrasser, depuis le jour où elle avait dit à voix très basse à du roi, qui la saluait avec cérémonie en reparaissant devant elle, « Vous êtes l'être le plus vil que je connaisse. Ne me parlez jamais plus, car je ne vous répondrai point. » Elle souffrait une intolérable et inapaisable torture. Elle haïssait Suzanne d'une haine aiguë, faite de passion exaspérée et de jalousie déchirante, étrange jalousie de mère et de maîtresse, inavouable, féroce, brûlante comme une plaie vive. Et voilà qu'un évêque les mariait, sa fille et son amant, dans une église, en face de 2000 personnes, et devant elle. Et elle ne pouvait rien dire, elle ne pouvait pas empêcher cela, elle ne pouvait pas crier « Mais il est à moi, cet homme, c'est mon amant, cette union que vous bénissez est infâme. » Plusieurs femmes, attendries, murmurèrent « Comme la pauvre mère est émue !» L'évêque déclamait « Vous êtes parmi les heureux de la terre, parmi les plus riches et les plus respectés. Vous, monsieur, que votre talent élève au-dessus des autres. Vous qui écrivez, qui enseignez, qui conseillez, qui dirigez le peuple. Vous avez une belle mission à remplir, un bel exemple à donner. » Du roi l'écoutait, ivre d'orgueil. Un prélat de l'Église romaine lui parlait ainsi, à lui, et il sentait, derrière son dos, une foule illustre, venue pour lui. Il lui semblait qu'une force le poussait, le soulevait. Il devenait un des maîtres de la terre, lui, le fils des 2 pauvres paysans de Canteleu. Il les vit tout à coup dans leur humble cabaret, au sommet de la côte, au-dessus de la grande vallée de Rouen, son père et sa mère, donnant à boire aux campagnards du pays. Il leur avait envoyé 5000 francs, en héritant du comte de Vaudrec. Il allait maintenant leur en envoyer 50 000, et ils achèteraient un petit bien. Ils seraient contents, heureux. L'évêque avait terminé sa harangue. Un prêtre, vêtu d'une étole dorée, montait à l'autel, et les orgues recommencèrent à célébrer la gloire des nouveaux époux. Tantôt, elle jetait des clameurs prolongées, énormes, enflées comme des vagues, si sonores et si puissantes qu'il semblait qu'elles dussent se soulever et faire sauter le toit pour se répandre dans le ciel bleu. Leur bruit vibrant emplissait toute l'église, faisait frissonner la chair et les âmes. Puis, tout à coup, elle se calmait, et des notes fines, alertes, couraient dans l'air, effleuraient l'oreille comme des souffles légers. C'étaient de petits chants gracieux, menus, sautillants, qui voletaient ainsi que des oiseaux. Et soudain, cette coquette musique s'élargissait de nouveau, redevenant effrayante de force et d'ampleur, comme si un grain de sable se métamorphosait en un monde. Puis des voix humaines s'élevèrent, passèrent au-dessus des têtes inclinées.
Vaury et Landec, de l'opéra, chantaient. L'encens répandait une odeur fine de benjoin, et sur l'autel, le sacrifice divin s'accomplissait. L'homme-dieu, à l'appel de son prêtre, descendait sur la terre pour consacrer le triomphe du baron Georges Duroy. Bel-Ami, à genoux à côté de Suzanne, avait baissé le front. Il se sentait en ce moment presque croyant, presque religieux, plein de reconnaissance pour la divinité qui l'avait ainsi favorisé, qui le traitait avec ses égards, et, sans savoir au juste à qui il s'adressait, il la remerciait de son succès. Quand l'office fut terminé, il se redressa et, donnant le bras à sa femme, il passa dans la sacristie. Alors commença l'interminable défilé des assistants. Georges, affolé de joie, se croyait un roi qu'un peuple venait acclamer. Il serrait des mains, balbutiait des mots qui ne signifiaient rien, saluait, répondait aux compliments. « Vous êtes bien aimable ». Soudain, il aperçut Madame de Marelle, et le souvenir de tous les baisers qu'il lui avait donnés, qu'elle lui avait rendus, le souvenir de toutes leurs caresses, de ses gentillesses, du son de sa voix, du goût de ses lèvres, lui fit passer dans le sang le désir brusque de la reprendre. Elle était jolie, élégante, avec son air gamin et ses yeux vifs. Georges pensait, quelle charmante maîtresse, tout de même. Elle s'approcha, un peu timide, un peu inquiète, et lui tendit la main. Il la reçut dans la sienne et la garda. Alors, il sentit l'appel discret de ses doigts de femme, la douce pression qui pardonne et reprend. Et lui-même, il la serrait, cette petite main, comme pour dire « Je t'aime toujours, je suis à toi ». Leurs yeux se rencontrèrent, souriants, brillants, pleins d'amour. Elle murmura de sa voix gracieuse « À bientôt, monsieur ». Il répondit gaiement « À bientôt, madame ». Et elle s'éloigna. D'autres personnes se poussaient, la foule coulait devant lui comme un fleuve. Enfin, elle s'éclaircit, les derniers assistants partirent. Georges reprit le bras de Suzanne pour retraverser l'église. Elle était pleine de monde, car chacun avait regagné sa place afin de les voir passer ensemble. Il allait lentement, d'un pas calme, la tête haute, les yeux fixés sur la grande baie ensoleillée de la porte. Il sentait sur sa peau courir de légers frissons, ces frissons froids que donnent les immenses bonheurs. Il ne voyait personne, il ne pensait qu'à lui. Lorsqu'il parvint sur le seuil, il aperçut la foule amassée, une foule noire, bruissante, venue là pour lui, Georges Duroy. Le peuple de Paris le contemplait et l'enviait. Puis, relevant les yeux, il découvrit, là-bas, derrière la place de la Concorde, la chambre des députés, et il lui sembla qu'il allait faire un bond du portique de la Madeleine au portique du Palais Bourbon. Il descendit avec lenteur les marches du haut perron entre deux haies de spectateurs, mais il ne les voyait point. Sa pensée maintenant revenait en arrière, et, devant ses yeux, éblouis par l'éclatant soleil, flottait l'image de Madame de Marelle, rajustant en face de la glace les petits cheveux frisés de ses tempes, toujours défaits au sortir du lit.